Présentation par Frédéric Worms. Dès le premier texte du présent recueil, intitulé « Introduction », on voit surgir les deux thèses principales de Gilbert Simondon sur la philosophie, auxquelles ce volume, qui porte ce titre, donnera toute leur amplitude. On pourrait formuler ces deux thèses, en les unissant, de la façon suivante. La philosophie est une activité absolument libre et radicale de réflexion, absolument inséparable cependant des modèles ou des objets, techniques, humains, historiques, à la lumière desquels elle réfléchit. Il importe absolument de tenir ces deux thèses ensemble, pour comprendre la philosophie selon Simondon, et la philosophie de Simondon lui-même, qui la met en œuvre de manière deux fois radicale, y trouvant à la fois sa plus grande singularité et sa plus grande actualité. Tout le volume montre d'abord à quel point Simondon conçoit la philosophie comme une réflexion absolument libre. Aucune détermination a priori ne saurait la définir sans la mutiler. Pas de philosophie qualifiée ainsi ou autrement. Historiquement, religieusement, politiquement, pas de philosophie, de ceci ou cela, de la vie, de la technique, du langage, comme si elle était soumise à telle ou telle détermination sans la repenser et l'ouvrir sur tout, et même sur le tout, pas la moindre définition, de ceci ou cela, avant la philosophie. Une revendication radicale et libératrice anime donc de part en part ces pages décisives. Mais si l'on s'en tenait là, si l'on n'avait que cette première thèse, on pourrait se trouver devant une philosophie classique du sujet, de la pensée ou de la réflexion, entendue justement comme pouvoir pur de la pensée ou de la subjectivité. Devant une philosophie des Lumières, ou plutôt de la lumière entendue comme lumière de la pensée ou du sujet seul. La « lumière naturelle » dont parlait Descartes. Or, ce n'est pas ce que l'on trouvera ici. Simondon nous montre une réflexion absolument libre surgir cependant non moins absolument des conditions et du milieu de la vie humaine, et d'abord des objets techniques dans leur histoire et leur transformation successive, depuis les Grecs jusqu'à la cybernétique et la science de l'information, en passant par la mécanique moderne et Descartes. Philosophie absolument première, mais aussi et sans contradiction absolument seconde. C'est à la lumière de ces objets et de ces notions préalables qu'il réfléchit, c'est même, devrait-on dire, leur lumière que la philosophie réfléchit, et il ne serait pas exagéré de soutenir que la philosophie de Simondon est une nouvelle philosophie des Lumières non seulement en tant qu'elle reprend le programme de la philosophie des Lumières, mais aussi en tant qu'elle le transforme, et même qu'elle l'inverse non pas pour le trahir mais au contraire pour le révéler à lui-même, pour le remettre à l'endroit, aujourd'hui où la technique nous le permet et en réalité nous l'impose. Il n'y a aucun hasard à ce que la thèse principale de Gilbert Simondon se soit intitulée précisément l'individuation à la lumière des notions de forme et d'information. Ce titre qui lui a été tardivement restitué et s'est maintenant imposé à tous ses lecteurs y compris sous un acronyme familier, ILFI. On ne peut repenser un problème aussi central et général que l'individuation, sans repartir des nouvelles lumières, de la science et de ses notions. Et la notion contemporaine d'information fera bouger celle, traditionnelle, de forme, comme la notion d'individu sera déplacée par celle d'individuation. Mais précisément, l'inverse est vrai aussi. La notion d'information appelle une réflexion libre qui, d'une manière inattendue et dont on est loin d'avoir encore mesuré toute la portée, prend chez Simondon la forme d'une pensée nouvelle, radicale, de l'individuation. Telle est donc bien la deuxième thèse, ou le deuxième versant de la thèse de Gilbert Simondon, sur la philosophie, que ce volume ainsi intitulé, et presque entièrement inédit, illustre et déploie de manière si déterminée et si déterminante. On comprend en effet pourquoi ce deuxième versant de la thèse de Simondon sur la philosophie avait pu rester en partie inaperçu, jusque dans ces deux thèses au sens cette fois de ces deux ouvrages principaux, ILFI donc et MEOT. Car on abrège ainsi désormais le titre de cet autre chef-d'œuvre. Du mode d'existence des objets techniques. C'est que, dans ces deux livres,
Simondon pratique la philosophie réflexive mais ne peut justement pas réfléchir sur la philosophie. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la philosophie réflexive est de toutes les philosophies celle qui peut le moins parler d'elle-même puisqu'elle n'a de sens qu'à parler et penser à la lumière d'autre chose, en relation avec ses objets. Mais c'est précisément ce qui fait alors l'importance du présent volume. C'est qu'on y voit Gilbert Simondon réfléchir sur la philosophie à travers des textes intégralement inédits, ou diffusés sous d'autres formes que des publications proprement dites, ainsi de conférences ou de cours, mais qui ne sont cependant aucunement coupés de son œuvre et de sa pratique philosophique elle-même. Bien au contraire, ce qui importe le plus ici n'est pas encore la position générale que l'on vient de résumer, aussi forte et radicale soit-elle dans son principe, mais la manière dont elle est à la fois mise en œuvre et réfléchie dans les textes précis qui composent ce volume. Ce dernier est finalement composé de 4 parties, mais on pourrait, nous semble-t-il, les ramener elles-mêmes à 2 ensembles, qui illustrent chacun, dans leur dualité, les 2 aspects généraux que l'on vient de souligner. L'un à propos des objets de la philosophie, ou de la relation de la philosophie aux objets. Parties 1 et 4 dans le volume, l'autre à propos de l'histoire de la philosophie, ou de la relation de la philosophie à l'histoire, parties 2 et 3. Mais dans chacun de ces 2 ensembles, ce que l'on observe, c'est la réflexion de Simondon à l'œuvre, c'est-à-dire à la fois un effort pour penser ces dimensions de la philosophie, sa relation aux objets et à l'histoire, mais aussi pour s'y situer lui-même et y agir et avancer encore, pour nous transmettre en quelque sorte, non seulement sur des objets, mais dans une histoire, le relais. C'est pourquoi on doit suivre d'un mot chacun de ces aspects pour comprendre non seulement comment Simondon pense à la lumière des objets et de l'histoire, mais comment nous devons penser aujourd'hui à la lumière de Simondon. À la lumière des objets. Il faut donc commencer par considérer ensemble, et d'un mot bref, les 2 parties extrêmes du présent volume. Elles se situent l'une et l'autre au début du parcours philosophique de Gilbert Simondon, avec des textes inédits sur la philosophie, qui accompagnent ses premières recherches, partie 1, et 3 chapitres restés inédits qui devaient figurer dans sa 2e thèse, du mode d'existence des objets techniques, laquelle est bien sûr l'aboutissement de ses premières recherches. On comprend pourquoi les éditrices du volume ont isolé ces 3 chapitres dans une section finale du recueil. Il fallait en marquer l'importance extrême. On ne sait pas pourquoi ces chapitres n'ont pas figuré finalement dans le MEOT. Mais il est certain en tout cas que leur détachement a eu un effet. Qu'y observe-t-on? Aussi bien sur le plan théorique que sur le plan pratique, et même moral et politique, les pointes extrêmes de la réflexion de Gilbert Simondon sur les objets techniques, la manière dont ils peuvent et doivent, pleinement penser, devenir un modèle pour la connaissance et pour l'action, à charge pour la philosophie de se réformer en profondeur pour prendre en charge ces 2 dimensions. Certes, c'est déjà pleinement apparent dans le MEOT tel qu'il a été publié. Néanmoins, leur absence pouvait causer un malentendu, celui-là même sur lequel nous avons insisté en commençant. Croire que ce livre et son auteur relèvent d'une philosophie, de la technique, en un sens étroit, comme s'il s'agissait d'une spécialisation de la philosophie en général dont on disposerait déjà par ailleurs. Ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agissait. S'il s'agit d'une philosophie de la technique, c'est bien sûr en ce que la technique révolutionne toute la philosophie de l'intérieur. Les textes qui composent la dernière partie de ce volume ont donc une importance décisive et c'est par eux qu'il fallait donc, en un sens, commencer. Il boucle une boucle en l'ouvrant encore, dans une œuvre qui n'aura donc jamais rien d'achevé, même au terme de la publication de ses principaux inédits, qui la relance encore. Mais l'écart entre la 4e et la première partie de ce volume a une autre portée, bien sûr, qui nous renvoie à l'importance des textes de la première partie elle-même. Qu'y voit-on, en effet? Ce que l'on pourrait appeler l'amorce de la réflexion. Tout se passe comme si, dans ces textes, Gilbert Simondon prenait la mesure du double travail à accomplir. D'une part,
relever le terrain où se produit une révolution technique, scientifique et conceptuelle, qui impose un nouveau travail philosophique. C'est celui de la cybernétique, avec son nouveau modèle de l'information. Avec une sûreté anticipatrice extraordinaire, qui conduit directement jusqu'à l'époque que nous vivons aujourd'hui, Simondon repère dans la cybernétique de Wiener un modèle général qui viendra se substituer à des modèles généraux comme celui de la mécanique, non pas seulement dans une technique mais dans toutes, et non seulement dans toutes les techniques, mais pour toute la philosophie. Suivre le fil de la relation à la cybernétique, dans ce volume est donc essentiel. Mais ce qui frappe dans cette première partie, c'est justement que la cybernétique appelle une réflexion libre qui ne peut pas se soumettre aux interprétations reçues, y compris chez ses inventeurs, et qui doit elle-même inventer ses catégories. Ce sera le travail de la première thèse, ILFI, avec avant tout le concept d'individuation lui-même, et l'opposition frontale du nouveau concept d'information au concept traditionnel de forme. Mais on ne pourra plus comprendre ce livre sans les textes ici rassemblés, qui en ouvrent l'espace philosophique. On verra plus loin comment, dès le départ, Simondon anticipe non seulement sur un moment philosophique, mais sur celui qui suivra encore et qui est le nôtre aujourd'hui. Non seulement sur le moment de la structure, où il devait être si curieusement méconnu, en tout cas du public, mais pas des figures majeures bien entendues, telles qu'Angoulême ou Deleuze, mais aussi, au-delà, sur le moment du vivant où nous sommes aujourd'hui. Et cela, précisément, parce que sa notion centrale d'information comme individuation n'est jamais seulement une structure, mais comporte toute la dynamique du vivant et, plus encore, de l'individuation qui permet de penser le vivant lui-même sans le réduire à une chose. Mais, pour donner toute cette portée décisive à cette pensée, il faut la voir aussi à la lumière de l'histoire. À la lumière de l'histoire, la principale surprise du présent volume réside en effet dans la relation philosophique de Gilbert Simondon à l'histoire, relation à deux volets, et non pas un seul, illustré dans les deux parties centrales du volume, et qui souligne encore les deux versants inséparables de la philosophie de Simondon, et aussi de la philosophie selon lui. La partie la plus attendue peut-être, quoiqu'encore trop souvent méconnue, parce que de nombreux échantillons en jalonnent déjà les volumes précédents d'inédits, concerne l'histoire de la philosophie, et aussi de l'épistémologie et des sciences humaines, telle qu'elle est développée dans la troisième partie du volume. Attendue, cependant, elle l'est aussi parce qu'on en devinait la portée dont on découvrira ici l'ampleur. Il s'agit d'abord d'une vaste histoire de la philosophie, entendue comme reprise réflexive des conditions effectives de l'expérience des hommes à la lumière des grands modèles techniques qui la jalonnent historiquement. À cet égard, on découvre ici la méditation constante sur les concepts de la philosophie antique et de la philosophie moderne, et on comprend à nouveau comme, selon Simondon, est en quelque sorte exigée aujourd'hui une philosophie contemporaine de ses objets, de son histoire, de son milieu et de son monde, qui est le nôtre. C'est ce qu'il a voulu donner, et il l'a fait en effet, mais d'une manière implicite dont on mesure ici tout le projet et la profondeur explicite. À vrai dire, c'est le sens même du « contemporain », qui à chaque époque est défini par Simondon. Parce qu'elle est réflexive, la philosophie est « contemporaine » de son temps. Mais elle ne se borne pas à l'exprimer, comme dans la philosophie hégélienne de l'histoire où la philosophie vient après coup révéler le sens de l'époque. Elle y contribue, elle le façonne, elle participe à cette histoire, en rejaillissant sur le milieu humain où comme toute activité humaine elle est prise et active à la fois. Mais il ne s'agit pas seulement d'une telle histoire. Les réflexions sur l'épistémologie lui donnent une portée normative. On pourrait, dit Simondon, assimiler la philosophie à l'épistémologie, mais à une condition majeure, que celle-ci cesse d'être positiviste, pour assumer sa réflexivité conceptuelle et problématisante. Tant que ce n'est pas le cas, on devra les distinguer, comme aussi le dictionnaire, statique et extérieur de l'encyclopédie,
si profondément repensée. Et Simondon fait donc au positivisme ce que celui-ci a prétendu faire avec la philosophie, à savoir, n'y voir que l'un des âges, comme aurait dit Auguste Comte, l'une des étapes préalables de la réflexion complète de l'homme sur lui-même. À l'inverse, la philosophie des sciences humaines doit les prendre au sérieux dans leur appareil épistémologique et formel. Et on observe donc dans le va-et-vient entre ces textes essentiels le mouvement encore de la réflexion philosophique de Simondon dans toute son ampleur, sa rigueur et sa détermination. Mais ce n'est pas tout et c'est la deuxième partie du volume qui recèle à nos yeux certaines de ses plus grandes surprises dans des textes parmi les plus minces en apparence. Il ne s'agit plus de l'histoire de la philosophie mais bien, au sens le plus plein, de la philosophie de l'histoire. Dans chacun de ces textes étonnants, sur le progrès, sur l'humanisme, sur la dialectique, on voit la pensée de Simondon se déployer d'une manière apparemment extérieure et en réalité radicale et radicalement liée à tout le reste de sa pensée. On y découvre une pensée non pas dialectique, mais polarisée de l'histoire, comme relation critique entre l'homme et son milieu. Il y a une négativité, mais non pas un néant abstrait. C'est la résistance concrète du milieu à l'action humaine qui la définit. Il y a un progrès et un humanisme, mais qui doivent conjoindre l'affirmation des principes et la résistance concrète du monde. Texte admirable de part en part et qu'on ne se lassera pas de redécouvrir. Un sommet se trouve dans l'histoire de la philosophie française, telle qu'elle est ici située. On s'attend à une histoire des pensées. C'est d'abord la situation des pensées dans l'histoire. Simondon situe le bergsonisme non seulement par sa pensée du mouvement et du temps, échappant presque entièrement à la scolastique, mais aussi dans un contexte précis. À la fin d'un âge transitoire de paix en Europe, 1870-1914, de même, l'existentialisme est relu par lui, très en profondeur, à la lumière de la situation de guerre et de crise de l'Europe. Ces pages nous paraissent déterminantes, dans la relation même entre la philosophie et l'histoire, qui la précède sans la conditionner, parce qu'elles sont l'une et l'autre premières et, encore une fois, absolues, dans leur ordre. À cet égard, Simondon se situe lui-même une dernière fois. L'après-guerre, certes marquée par la guerre froide, et l'usage destructeur de ces objets techniques qui définissent désormais ostentatoirement le monde, est aussi la chance et la responsabilité d'une pensée nouvelle et constructive. C'est celle qu'il se propose de construire et qu'il transmet. C'est à sa lumière qu'il faut repartir. À la lumière de Simondon. Revenir à Simondon, ce sera donc toujours une double tâche, car il faudra commencer par le comprendre, dans toute sa profondeur, ce que le travail d'édition qui aboutit ici rend possible. Mais il ne faudra pas se contenter de le répéter et d'en faire à nouveau, comme c'est le risque pour toute doctrine, même celles qui, comme la sienne, ont consisté à le contester, une pensée figée avec une dérive scolaire. Au contraire, ce qui nous est ici demandé, comme dans toutes les grandes philosophies de la réflexion, où nous inclurons aussi bien Bergson que Brunswick, aussi bien Canguilhem que Bachelard, et Deleuze que Foucault, c'est toujours de repartir non seulement de la pensée elle-même et de son histoire, mais des objets et de leurs questions ou plutôt de leurs problèmes, vitaux, humains et concrets. Comme le disait Canguilhem et comme toute la pensée de Simondon n'a cessé de l'illustrer. Sur le premier versant de cette double tâche, tout ce volume le montre, le travail est désormais ouvert ou rouvert. Les lecteurs les plus avertis de l'œuvre, et ils sont de plus en plus nombreux, commentateurs, doctorants, et dans tous les pays, le savent bien. On doit non seulement lire les deux thèses intégralement, avec désormais les chapitres ici publiés, mais aussi les lire ensemble. Il n'y a pas un versant spéculatif et un versant épistémologique, ils sont inséparables et définissent conjointement l'entreprise philosophique comme telle. Il faut donc d'un seul mouvement restituer la profondeur de la pensée de la technique, de la science, du vivant, de la psychologie, des sciences humaines, chez Simondon, une pensée intégrale de l'époque.
et restituer l'originalité irréductible et nécessaire de ces catégories, le pré-individuel, l'individuation, la transduction, la pragmatique par exemple. Il faut également situer Simon Dunne dans une histoire longue et une histoire plus courte aussi, celle de la pensée contemporaine, et notamment en France, où il a joué et joue un rôle central à tous égards. Mais cela ne suffira pas. Il importe avant tout de reprendre le geste réflexif lui-même. L'une des principales leçons du volume et de l'œuvre porte à cet égard sur les catégories directrices. Si cette œuvre sur l'information n'a pas été en prise directe avec les modèles du code ou de la structure, c'est, comme on l'a dit, parce qu'elle anticipait sur toute autre chose, où nous sommes désormais plongés. C'est que la technique, et notamment informatique, doit être repensée et replongée dans le contexte qui est le sien, de l'individuation des vivants humains dans leur milieu qui comprend les relations interindividuelles elles-mêmes, dont Simon Dunne fait finalement, d'une manière si forte dans les derniers textes de ce volume, le dernier chapitre de MEOT, quelque chose comme le milieu ultime de la pensée et de l'action. Or, c'est bien le cas. Nous ne vivons pas le moment de la technique sans le vivre comme transformation de l'individuation et de interindividuation vitale, dans un milieu, et interhumaine. À cet égard comme aux autres, nous devons repartir d'une double lumière, à la lumière du monde mais aussi à la lumière des pensées réflexives du monde et à la lumière donc, répétons-le, de cette nouvelle pensée des Lumières qu'est la pensée de Gilbert Simon Dunne. F.W. Note éditoriale. Par Nathalie Simon Dunne. Nous poursuivons l'édition des travaux de Gilbert Simon Dunne au pas en réunissant ici des textes pour la plupart inédits autour de la question de la pensée philosophique, de sa nature, de ses conditions, de ses rapports avec l'histoire de la pensée et avec l'épistémologie, ainsi que de sa portée culturelle et politique. Certains de ces textes correspondent à des cours donnés à l'université, d'autres à des conférences, d'autres, enfin, sont des travaux inédits et des recherches personnelles, parfois précoces, dont plusieurs textes préparatoires à l'individuation à la lumière des notions de forme et d'information et à du mode d'existence des objets techniques. En mûrissant, en effet, ces travaux sur l'individu et sur l'objet technique, entre 1952 et 1958, Gilbert Simon Dunne a rédigé plus qu'il n'a publié. Les textes en question, présentant des analyses détaillées non retenues sous cette forme dans les versions définitives, peuvent permettre de compléter ou d'éclaircir des thèmes essentiels, en particulier sur les questions des choix initiaux d'une recherche philosophique, de la valeur de l'histoire de la pensée pour la saisie de l'être, de la valeur paradigmatique de la technique théorique et axiologique, ainsi que de la portée de la pensée réflexive. Ce recueil, nous l'espérons, fera apparaître plus explicitement l'unité de questionnement d'une philosophie qui, ayant dû s'exprimer à propos de questions formellement séparées dans les normes des thèses universitaires, se développe pourtant comme une pensée une et complète, et, avant tout, selon une exigence philosophique dont le positionnement est lui-même philosophique au regard des différents courants contemporains. Ces textes ont été écrits entre 1950 et 1980. Nous rapprochons certains travaux ayant le même objet, malgré le risque de leur recouvrement mutuel à certains égards, en raison de la variation des angles d'analyse de chaque étude. Nous espérons que le lecteur pourra, sur ce point, comme sur l'effet possible d'une certaine distance avec les œuvres publiées, dans la conceptualisation ou la formulation des thèses, garder à l'esprit le statut de chaque texte, qu'il s'agisse de rédactions préparatoires ou de cours destinés chaque fois à des publics différents. Nous avons inséré dans le texte, entre parenthèses, les traductions du grec et du latin. Tous les rares ajouts d'éditeurs, comme des intertitres, sont entre crochets. Quelques notes permettront de se reporter aux autres œuvres publiées. ILFI désigne l'individuation à la lumière des notions de forme et d'information, selon la pagination de Millon, 2013. MEOT désigne du mode d'existence des objets techniques,
Selon la pagination de Flammarion, 2012, on trouvera un index des noms en fin de volume. Nous remercions Serge Boucheron pour son aide continue et précieuse. Première recherche. Introduction. Note sur l'attitude réflexive, autour de 1955. Ce texte correspond à l'ébauche d'une introduction à l'individuation à la lumière des notions de forme et d'information, conservée parmi les documents préparatoires. Une attitude réflexive doit commencer par éviter de postuler une appartenance ou une fin déterminée au moment où elle commence à exister et essaie de se définir. Une philosophie qui accepterait d'être définie par un qualificatif tel que chrétienne, marxiste, phénoménologique, trouverait la négation de sa nature philosophique dans cette détermination initiale. Or, il semble que l'évolution récente des courants d'idées ait presque entièrement fait disparaître la philosophie réflexive au profit d'un certain nombre de pensées qui se présentent comme philosophie et qui sont plutôt, en fait, des utilisations des coutumes de pensées acquises dans la pensée philosophique au profit d'une cause déjà définie avant le moment où la pensée commence à s'exercer, qu'une réflexion directe et libre. Depuis que les méthodes d'action de l'homme sur le groupe au moyen de l'information dirigée se sont imposées dans la plupart des régimes politiques, la pratique de la pensée philosophique a trouvé un emploi dans la défense de tel ou tel intérêt spirituel. Cette recherche d'un emploi dans la société temporelle semble définir un affaiblissement du sens philosophique, une démission devant l'échec. Il y a du désespoir dans cette course à l'intégration immédiate, dans cette recherche de réussite à tout prix. La seule pensée qui se reconnaisse le droit de rester réflexive, et qui exprime même vivement cette exigence, est la pensée scientifique ou la recherche érudite. Toutes les pensées traditionnellement considérées comme littéraires sont orientées par une préoccupation politique ou religieuse. L'idéal du clair semble avoir disparu ou ne pouvoir convenir qu'à une pensée peu sérieuse, parce que non engagée. Il est parfaitement vrai que l'engagement vital est une source inépuisable de sérieux, mais il n'est pas sûr que cette qualité d'authenticité puisse se transposer directement en pensée explicite selon une systématique intellectuelle déjà classée et connue. La traduction explicite d'une pensée implicite engagée risque d'être abstraite malgré la force de la position concrète qu'elle veut exprimer. Rien ne garantit l'authenticité de la transposition. Il convient selon nous de rechercher d'abord à quelles conditions une pensée réflexive peut se considérer comme concrète. C'est qu'elle soit animée d'une force interne aussi grande que les expériences qu'elle réfléchit. Il faut pour cela que cette pensée trouve dans le cours de son développement une totalité aussi concrète que le monde qu'elle réfléchit. Réflexif ne signifie pas abstrait mais qui est constitué par un développement d'actes de pensée qui se prennent eux-mêmes pour objet au même titre que les objets primitifs donnés par l'expérience directe et intégrés dans le cours de la pensée réflexive. La pensée réflexive est donc une pensée qui n'est ni a priori ni a posteriori, mais a praesente. Elle revient sur elle-même de manière à être à la fois antérieure et postérieure par rapport à elle-même. L'intention réflexive trouve sa source dans l'inachèvement de la vie non réflexive. La réflexivité fait déjà partie de l'existence courante mais le besoin de la développer de manière exceptionnelle à certains instants est fonctionnellement valable. La réflexion est non une activité secondaire, mais une fonction de toute activité qui cherche à se perfectionner par elle-même et qui se définit par une systématique interne. Toute réflexion est donc liée d'une certaine manière à la condition fondamentale d'où elle part et à laquelle elle retourne sans discontinuité. On peut définir les conditions de validité d'une réflexion par le maintien de l'intégrité de sa relation à un champ réflexif originel. Dans ces conditions, une philosophie réflexive contemporaine de son terrain originel doit pouvoir rendre compte de son cheminement par l'incorporation à ce cheminement de tous les dynamismes contenus dans le terrain qui est la base de la réflexion. Selon cette visée, la réflexion répond à un besoin de l'objet soumis à la réflexion et vient lui apporter un complément d'être sans lequel cet objet resterait incomplet. L'objet soumis à la réflexion présente ainsi un état pré-réflexif et un état post-réflexif.
Le passage d'un état à l'autre se fait par l'intermédiaire de l'activité réfléchissante sans laquelle l'objet soumis à la réflexion ne pourrait jamais s'unifier et se systématiser entièrement. Ce traitement exceptionnel de l'objet qu'est la réflexion est donc un certain moment du devenir de l'objet, mais un moment qui marque un avènement d'être, sans que cet avènement puisse se faire de l'extérieur. Un avènement analogue, tel serait le nom que l'on pourrait donner à cette activité par laquelle un objet est augmenté, rendu plus lui-même qu'il ne l'était avant, sans que cet avènement d'être entraîne une aliénation correspondante. La continuité entre le terrain réflexif et la réflexion elle-même se marque dans un échange énergétique et non dans une permanence objective ou substantielle. Ainsi, la réflexivité se présente comme une situation exceptionnelle du dynamisme d'un être au terme de laquelle cet être a modifié son équilibre interne et a pu opérer un changement de structure qui lui confère un degré de cohérence interne plus haut. Cette situation d'un être qui peut être transformé par l'intervention de la réflexion est comparable à celle d'un système en état de surtension, comme par exemple une solution sursaturée telle que la physique l'étudie. Mais il faut aussi que le sujet capable d'opérer la transformation de l'état surtendu soit tel parce qu'il cherche lui-même un accomplissement plus haut. Ainsi, le germe cristallin capable d'opérer la résolution d'un état comporte un certain nombre de tensions internes. C'est de la même manière que le sujet capable de réfléchir un donné caractérisé doit être animé d'un certain nombre de tensions internes capables de susciter la structuration d'un champ opératoire inachevé et lui-même en état de tension. Les tensions internes du sujet réfléchissant ne sont pas arbitraires, mais expriment une relation antérieurement vécue au milieu, dans lequel ce sujet a vécu. En un certain sens, le milieu est symbole du sujet et le sujet est symbole du milieu. C'est la même relation d'analogie complémentaire que celle qui existe entre les symboles de la civilisation grecque classique, la même aussi que celle qui existe entre une solution sursaturée et le germe cristallin capable de la faire cristalliser. Nous savons que pour que cette relation existe, il n'est pas nécessaire que le milieu et le germe aient été formés ensemble et soient les deux parties d'un même tout originel, ni même que le germe soit de la même espèce que la substance à faire cristalliser, mais seulement que le germe et la substance soient capables de s'incristalliser. Le sujet est semblable à ce champ interne de tension qu'est un cristal. Il n'est pas nécessaire que le sujet soit issu de ce champ auquel il sert de germe pour cristalliser. Il suffit qu'il ait avec lui une relation analogique. Il ressort de ceci une très importante loi pratique pour la conduite d'une recherche. Si l'objet de la recherche a passé par différents niveaux de formation au cours du temps ou est susceptible de différents niveaux, il faut que différents états du sujet correspondent à ces niveaux de formation de l'objet. De plus, à chacun des niveaux, il doit exister une problématique du sujet et une problématique de l'objet. Notre intention est de montrer que les différentes conceptions de l'individu et de ses critères sont la prise de conscience de la problématique du sujet et de la problématique de l'objet correspondante. L'individu ne serait pas une réalité, mais une problématique reconnue, cernée et en quelque manière réduite. C'est pourquoi, comme toute problématique est à la fois objective et subjective, les différentes conceptions possibles de l'individu ne doivent être saisies que par couple. Depuis le niveau physique, solution sursaturée, germe cristallin s'incristallisable, jusqu'au niveau le plus réflexif, problème moral, le couplage de deux problématiques complémentaires se note comme la condition d'une problématique réelle. La notion d'individu serait donc de nature problématique par essence. Les différentes tentatives philosophiques pour substantialiser l'individu ou pour faire de lui une source absolue de valeur morale se heurtent aux mêmes difficultés que les tentatives inverses pour dissoudre l'individu dans la continuité ou pour nier sa réalité devant la toute-puissance de l'espèce ou la réalité fondamentale de la société. L'individu ne peut être considéré ni comme un néant ni comme un absolu mais comme un terme de relation réelle. Or, cette relativité de l'individu a été souvent affirmée,
mais elle a généralement été présentée comme une conséquence de la relation individu-espèce et non comme une expression de la relation essentielle à cette problématique essentielle à l'individu. La relation vivant-milieu est plus essentielle à l'existence de l'individu que la spécificité des formes et l'ontogénèse de chaque individu. Notre hypothèse méthodologique est la suivante. Chaque couple de problématiques se manifeste aux différents niveaux où une relation de tension systématisable se manifeste. Mais l'individu n'apparaît jamais sans cette relation. Au niveau le plus élémentaire, la cristallisation, au niveau supérieur, la relation homme-objet dans l'acte technique, sont des processus voisins les uns des autres et reliés par une analogie de schème. C'est en mettant en œuvre la relation problématique la plus haute, la pensée réflexive, que nous pourrons connaître le schématisme opératoire des formes les plus simples qui sont aussi les plus éloignées de la relation dans laquelle un sujet humain peut se trouver engagé. La réflexion est un cas particulier de relation entre une problématique et les différentes opérations par lesquelles elle peut être résolue grâce à la présence d'un sujet déjà constitué mais encore incomplètement équilibré. Un sujet parfaitement achevé qui n'aurait en lui aucun manque d'unité se trouverait incapable de penser et de réfléchir. Il y a une relativité essentielle dans le fait qu'un sujet peut réfléchir. Cette capacité indique qu'il se trouve dans un état problématique. Toutefois, il convient de remarquer que cet état problématique qui s'exprime dans la réflexion n'est pas une insuffisance du sujet. Son achèvement ne peut être trouvé que dans la relation à une réalité complémentaire. Il existe une certaine teneur de préoccupation réflexive concernant l'individu dans toute réflexion philosophique, même si la considération de l'individu ne paraît pas l'objet direct et explicite de cette réflexion. Tout système philosophique peut être considéré comme une certaine conception du rôle de la relation constitutive de la problématique individuelle, ce qui réagit sur la conception même de l'individu. Mais le philosophe ne peut inventer de toutes pièces la relation problématique. Il ne peut que la découvrir, l'expliciter et l'universaliser. On peut donc présumer que la relation la plus fondamentale dans laquelle un groupe humain se trouve engagé est la source de la problématique de base par laquelle la pensée philosophique de chaque époque et de chaque société a conçu la réalité individuelle. Il peut accessoirement advenir que cette relation soit relation à un autre groupe humain, mais elle est de la manière la plus constante relation au monde en tant que l'humanité vit intégrée dans un monde. La technique dans son sens le plus profond et universel est cette relation. Techné signifie moyen et la technique est l'ensemble de toutes les médiations grâce auxquelles cette relation s'établit. On peut donc poser que l'état de la technique est la source de la relation saisie par les différentes philosophies comme fondement de la problématique de l'individu. Cette position n'est pas conforme à l'explication marxiste de l'histoire de la pensée car elle ne fait pas le même usage de la négativité. Mais elle cherche à approfondir le plus possible la notion de technique. Elle ne la considère pas comme une substructure, mais comme un paradigme. Si cette réflexion sur l'individu est valable, elle doit nous amener à la découverte d'un certain nombre de solutions. Nous ne voulons pas dire par là de solutions purement conceptuelles mais de solutions réelles, c'est-à-dire pouvant donner lieu à une action et constituant ainsi la base d'une éthique. En résumé, le point essentiel de la méthode adoptée réside dans l'emploi de la réflexion paradigmatique, c'est-à-dire d'une réflexion dont l'acte réflexif se saisit lui-même en cours de développement comme analogue de l'objet soumis à la réflexion. Point de méthode. Note sur individuation et histoire de la pensée. Autour de 1955. Texte conservé avec les documents préparatoires à l'individuation. Le point de méthode le plus important consiste à découvrir une corrélation réelle, non factice ni purement logique mais véritablement profonde entre la réalité du développement historique de la notion d'individu et la hiérarchie des formes diverses d'individualité telle qu'une étude systématique directe la révèle. Une première possibilité de corrélation entre ces deux ordres serait un postulat sur le devenir historico-logique. Mais une pareille méthode risquerait d'être trop arbitraire. Nous emploierons plutôt un postulat conforme à la théorie de l'information,
qui consiste à poser que pour la conscience réfléchissante, le terrain pré-réflexif dont part cette conscience doit contenir sous forme de tension interne un potentiel d'information assez grand pour que cette conscience puisse arriver à définir une notion réfléchie ayant la même quantité d'information que le terrain pré-réflexif dont elle est partie. La pensée apporte la réflexion, mais elle ne crée pas l'information en la tirant du néant. L'individuation peut être considérée de la même manière dans les formes purement vitales et dans les formes de la pensée, de même d'ailleurs que dans les formes physiques, à supposer que ces dernières soient distinctes des formes vitales. L'histoire de la pensée ne doit donc pas être nécessairement considérée comme séparée des autres processus d'individuation. Elle est seulement condition sine qua non de l'explicitation à une époque donnée de telle ou telle forme d'individuation, ce qui est la condition de l'accès à l'existence de telle forme ultérieure qui exige l'antériorité de telle autre forme réfléchie. Le postulat de cette méthode est que l'accès à la réflexivité d'une forme d'individuation peut se comporter comme condition d'apparition d'une forme possédant un niveau d'information plus élevé. Ce postulat peut être étendu au développement de l'individu vivant à l'intérieur d'une espèce. Il passe par des étapes qui se conditionnent les unes les autres. La nécessité logique est la traduction abstraite d'une nécessité plus profonde, source commune de la nécessité logique et de la nécessité physique, encore que cette dernière soit assez mal nommée. On peut nommer cette nécessité ontologique ou nécessité alagmatique, parce qu'elle réunit en elle le fondement des deux autres nécessités. On peut la formuler ainsi. L'information ne se crée pas ex nihilo, mais est produite par étapes successives de conversion d'opération en structure et de structure en opération. Chaque conversion incorpore de manière quantique un degré plus haut d'information, qui est produit par cet acte de conversion lui-même. L'acte de conversion inclut dans son produit une certaine information supplémentaire, qui crée une différence de niveau entre l'état initial et l'état final. Cet acte accomplit une diminution du nombre des opérations ou des structures initiales, au profit du niveau d'information des opérations ou structures résultantes. Il est créateur de synthèse. La nécessité du devenir des formes serait ainsi non une permanence mais une analogie des étapes successives du devenir. Recherche sur la philosophie de la nature. Autour de 1955. Ce texte est un manuscrit conservé dans un dossier intitulé « Recherche philosophique ». Pourquoi y a-t-il opposition entre la philosophie de la nature et la philosophie de l'esprit? Dans le seul fait de préciser qu'il existe une philosophie de tel domaine défini est contenue l'intention d'accorder un privilège à un domaine défini et par conséquent limité de l'être, de l'expérience ou de l'épreuve. Cette intention de valorisation et de dévaluation corrélée, ce choix préalable est-il compatible avec l'intention philosophique? Oui, si ce choix est à la fois ontologique et méthodologique, c'est-à-dire si le fait de poser et de connaître en premier tel mode de l'être coïncide avec le sens d'une genèse réelle de ce qui est. Genèse telle que le tout de l'être soit ultérieurement retrouvé à partir de ce domaine initial choisi, allant en se dilatant sans s'appauvrir et sans opérer pour un bénéfice méthodologique de système notionnel des réductions et identifications permettant le passage aux autres domaines. Non, si ce choix est seulement méthodologique, et si cette démarche de pensée, pour recouvrir la totalité de l'être, opère des réductions et identifications qui éloignent de l'être. Alors se manifeste un égoïsme méthodologique, un véritable narcissisme de la pensée, installé illusoirement dans le pouvoir opératoire d'un paradigme initial permettant de soumettre l'être à la pensée, avec un certain contentement de triomphe et de conquête. L'être ne peut être conquis par la pensée, parce qu'il n'est pas seulement domaine, champ, objet. Un tel triomphe d'identification réductrice est pauvre comme l'invulnérabilité narcissique installée sur une primitive attitude de défense et de fermeture. Seuls les signes de l'être sont conquis et systématisés et réduits ou identifiés, mais non pas l'être lui-même. Aussi, bien souvent, pourrait-on trouver sous une recherche identificatrice une éthique défensive,
manifestée et extériorisée comme défensive par des symboles, lorsqu'une philosophie est une philosophie de la nature ou philosophie de l'esprit, exercices méthodologiques réducteurs, peuvent ainsi apparaître comme manipulation des signes de l'être. Une philosophie réelle ne peut d'abord se définir comme philosophie de. Toute philosophie réelle est instinct de chercher l'être sans établir un choix initial défensif. La pensée philosophique peut se vouloir comme symbole de l'être mais non comme systématisation des signes de l'être. Si elle commence par la connaissance de symboles de l'être, puis se prolonge par une systématisation de signes, elle quitte la recherche philosophique, pour devenir exercice de pensée, au moment où le symbole se dégrade en organisation de signes. C'est cette dégradation qui advient généralement dans une construction de système philosophique. Une philosophie est philosophie de ce en quoi elle puise les symboles primitifs, de ce dont elle est elle-même symbole. Elle est seulement système par rapport au domaine complémentaire du domaine symbolique, en lesquels elle est organisatrice de signes seulement. De là vient l'importance primordiale, pour l'examen d'une pensée philosophique, du choix des paradigmes fondamentaux. Ces paradigmes sont des points privilégiés du domaine initial choisi comme germe de la pensée et en même temps comme terme permanent de référence. La pensée reprend force toutes les fois qu'elle revient à ces paradigmes, elle se rééclaire en eux pour aller plus loin. Les paradigmes sont les points de l'être dont la pensée est symbole et grâce à la signification desquels elle lie les signes. De telles réalités sont des relations analytiques à l'être. Or, ces réalités n'ont un pouvoir d'expansion, capable de permettre la lecture des signes et leur ultérieure systématisation, que si les points de l'être envisagés par ces symboles sont à double entrée, à fonctionnement et structuration polyvalents. Dans le choix des paradigmes est donc partiellement contenu le destin expressif et réducteur d'une pensée philosophique. Une philosophie peut ce que peuvent ces paradigmes, sa relation primitive et analytique à l'être. C'est la multivalence de ces paradigmes qui s'irradie en système constitué. En ce sens peut-être et selon cette limitation on pourrait parler d'une nature de chaque philosophie, comme il y a une nature de la graine qui pourra se développer en arbre et même en forêt. Pouvoir d'expansion, mais d'expansion selon certaines directions qui à la rencontre des structures de l'être deviendront des chemins définis et peut-être bornés. Une philosophie de l'objet et du sujet, de la nature ou de l'esprit, est celle en laquelle les paradigmes ne sont pas contemporains du développement de la pensée comme recherche, mais antérieurs, choisis une fois pour toutes, valorisés et valorisant de manière initiale. Ils sont à l'origine des symboles en un domaine limité, puis se dégradent en signes quand ils sont transposés dans les autres domaines explorés plus tard, raccordés et ramenés au premier, qui est le domaine éclairant, le kyrios, le domaine pilote. Si le domaine pilote est dans l'objet, la philosophie est philosophie de la nature. S'il est dans le sujet, la philosophie est philosophie de l'esprit. Dans l'objet, il y a le non-vivant et le vivant. Dans le sujet, la connaissance et l'action, avec encore des sous-domaines en chaque domaine. Or, il est impossible que l'unité systématique puisse se constituer si le paradigme du domaine ou sous-domaine de base n'est pas plurival, à plusieurs entrées et surtout à plusieurs issues, recelant déjà méthodologiquement, en son être multiforme, la possibilité de systématisation. Le sous-domaine, en tant que phénomène privilégié, est mode d'être symbole, point de rencontre de réels convergents, échange et centre de symétrie rayonnant en sous-domaine. Le pouvoir d'expansion en système est contenu dans le paradigme, qui est dans un domaine sans être seulement de ce domaine et pour ce domaine. Le paradigme est transposable parce qu'il est, à l'origine, plurival. Mais son appartenance à un domaine, sa localisation, comporte un pouvoir réducteur, obligeant, lors de la constitution du système, la pensée systématisante à accepter un certain déficit, un pouvoir de ne pas voir ce par quoi les nouveaux domaines possèdent une relative spécificité.
Le système doit alors être étudié non comme édifice constitué mais comme acte d'assimilation progressive à partir d'un foyer qui serait le « point chaud » de cette activité d'interprétation. Un système philosophique serait alors organisé selon un gradient, laissant vers l'extérieur des zones de plus en plus obscures, de moins en moins pénétrées de signification. D'où l'on peut conjecturer que la structure réelle d'un système est celle qui correspond à sa genèse. Un système est une structure polaire. En raison du caractère polyvalent du paradigme de base d'une philosophie, il est souvent difficile de dire, après construction du système, si une philosophie est une philosophie de la nature ou une philosophie de l'esprit. Elle est souvent les deux à la fois partiellement, lorsqu'elle est constituée, car le paradigme de base était la découverte d'une corrélation entre un sous-domaine de l'objet et un sous-domaine du sujet. Chacun de ces sous-domaines ayant servi de modèle pour interpréter la totalité des domaines respectifs, par le paradigme s'établit une corrélation généralisée entre les deux domaines, d'où résulte une philosophie qui peut se présenter à la fois comme philosophie de la nature et philosophie de l'esprit. Toutefois, si le caractère polaire du paradigme de base apparaît d'abord comme capacité de systématisation du monde de l'objet, et que son application au domaine du sujet n'intervienne que plus tard, on peut parler à bon droit d'une philosophie de la nature. Dans le gradient d'interprétation, le domaine du sujet est éloigné du pôle ayant pouvoir de corréler des significations. Si au contraire le paradigme de base commence par corréler les sous-domaines du sujet, c'est une philosophie de l'esprit qui se construit. Enfin, si le paradigme de base commence par corréler un sous-domaine de l'objet et un sous-domaine du sujet, une telle philosophie n'est ni de la nature ni de l'esprit. Ainsi, l'épicurisme est assez nettement une philosophie de la nature, car l'indestructibilité des particules et leur capacité de s'assembler et de se séparer servent d'abord à corréler les aspects du monde de l'objet. Plus tard, plus loin dans le gradient des significations, et à travers la théorie de l'âme conçue comme matérielle apparaît l'application de ce schème à la théorie du sujet, sensation, perception, mémoire, connaissance. En revanche, la philosophie des stoïciens et celle de Spinoza ne sont pas pleinement des philosophies de la nature. La notion de résonance par accord des rythmes, chez les stoïciens, a un aspect objectif, la résonance de deux oscillateurs synchronisés, et un aspect subjectif, l'harmonie comme saisie esthétique et logique d'un accord. Chez Spinoza, les déterminations géométrico-mécaniques d'une part, les caractères d'adéquation de la pensée, d'autre part, font que la matière et la pensée peuvent être corrélées, être parallèles. Les concordances géométriques ont leur pendant dans les concordances mentales. La géométrie et la mécanique constituent un ensemble de sous-domaines objectifs et subjectifs, comme la chose pensée, objet géométrico-mécanique, avec ses propriétés, et la pensée qui pense ses propriétés, la représentation de ses propriétés. Chez Descartes, la pensée de la corrélation entre les qualités premières et les propriétés géométrico-mécaniques fournit un exemple de paradigme de corrélation d'un sous-domaine objectif et d'un sous-domaine subjectif. Or, une telle existence de paradigme est inévitable, mais son emploi explicite ou implicite pose une question qui est celle de la validité de l'analogie. Son emploi fait aussi pressentir qu'une systématisation est gouvernée et limitée par l'envergure initiale du phénomène à plusieurs entrées, du phénomène polyvalent. Nous découvrons ici un nouveau sens de monisme et pluralisme, et l'insuffisance de ces termes. Moniste sera, dynamiquement, la philosophie qui part d'un seul phénomène doué de plurivalence. Pluraliste celle qui fait s'incristalliser une série ouverte et indéfinie de phénomènes plurivalents, le premier étant simplement invoqué comme germe, comme point de départ et non comme centre de symétrie, comme plus haute zone d'un gradient de signification. Une telle philosophie aura alors dans l'enchaînement interne une structure réticulaire. On pourrait ainsi lire l'organogénèse d'un système comme le sens d'un courant de signification. Or, une philosophie qui serait moniste par son origine, un seul gradient de signification,
se trouvera être pluraliste relativement aux valeurs, car elle ordonne par rapport au centre les zones de moins en moins lumineuses, de moins en moins pénétrées d'intelligibilité. Une philosophie pluraliste au sens réticulaire du terme se trouvera moniste dans le résultat axiologique et relationnel de son classement de l'être. L'intelligibilité se répète de noyau en noyau dans toutes les dimensions de la recherche. Si le monisme est au point de départ, il n'est pas au point d'arrivée et inversement. Un monisme paradigmatique se traduit par une hiérarchie des valeurs de l'être selon une seule dimension. Un pluralisme paradigmatique transductif se traduit par un monisme d'interprétation et de valeurs au niveau réflexif. C'est pourquoi il y a au moins deux philosophies de la nature, deux de l'esprit et deux de la relation sujet-objet. Cybernétique et philosophie, 1953, manuscrit de travail, inachevé, conservé dans un dossier intitulé « Recherche philosophique ». Si la pensée philosophique peut se définir comme réflexion inconditionnelle sur tout donné que l'expérience spontanée présente comme problématique, cette même pensée philosophique ne peut s'ériger en juge ou en redresseur de tort au profit d'une cause située dans le monde des opinions. La philosophie n'est pas un domaine de pensée qui a des frontières avec d'autres domaines limitrophes, et vit avec eux en bonne intelligence ou en guerre. Elle ne peut être une application de la pensée à la défense d'intérêts, spirituels ou temporels, que l'expérience vitale prédétermine et valorise, car elle perd alors son sens réflexif. Le programme philosophique comporte comme unique obligation l'ouverture du système réflexif. Sa fonction première est donc une fonction d'accueil grâce à laquelle les domaines que l'existence humaine découvre comme affectés d'un caractère problématique sont reconnus, mis à jour et soumis à l'épreuve réflexive. On ne doit donc pas considérer l'apparition dans la conscience d'un champ nouveau de recherche comme une « influence » nouvelle que subit la pensée réflexive. En réalité, si la pensée philosophique est véritablement réflexive, l'émergence d'un champ nouveau de réflexivité est un fait crucial aussi bien pour les éléments antérieurement spontanés de ce champ que pour la pensée réflexive qui vient de se tourner vers lui. Si l'on voulait employer une métaphore topologique inadéquate, on devrait dire que toute invasion de la pensée philosophique par une nouvelle problématique spontanée déclenche une invasion en retour de cette problématique spontanée par l'activité philosophique. Ainsi, au cours de l'histoire, la problématique spontanée du gouvernement de la cité, de la connaissance exacte, des conflits sociaux, a envahi la conscience philosophique en suscitant une invasion en retour, sous forme de théorie politique, de théorie logique, de théorie sociale. Le seuil qui sépare le spontané du réflexif est donc franchi d'abord dans le sens qui va du spontané au réflexif, ensuite dans celui qui va du réflexif au spontané. Or, le hasard préside à cette rencontre première d'une problématique spontanée nouvelle et de la conscience réflexive. Car, s'il faut admettre que tout homme est en quelque mesure un citoyen et un individu intégré dans une classe sociale, il n'est pas rare, par ailleurs, qu'un homme ne soit nullement initié à une branche particulière de la technique, de l'art, de la science, de la vie religieuse. Dès lors, l'existence d'une problématique nouvelle dans un domaine de l'activité humaine ne peut franchir le seuil de la pensée philosophique. Au niveau de la spontanéité, une problématique peut rester implicite sans apparaître comme problématique. Sa réalité se traduit seulement, dans la situation vécue, par une présence négative, une difficulté insurmontable, un germe de mort et d'absurdité qui exige un changement de plan, une métambésis à l'eau. Ce changement d'ordre est l'accès à la réflexivité. Et la pensée philosophique a un sens parce que le passage à la réflexivité ne peut se faire, dans un domaine fermé de spontanéité, avec les seules forces, données ou structures que comporte la situation, mais elle apporte le souvenir des épreuves passées qu'elle a pu mener à accomplissement, elle apporte une charge relativement universelle de schèmes, de concepts et de gestes philosophiques, qui prennent un sens particulier dans la situation nouvelle. Tout le sens symbolique de la maïeutique ancienne se retrouve ici.
Une problématique vitale peut se dénouer par la naissance d'un individu nouveau. Tout le rôle du geste maïeutique est de séparer l'être nouveau en l'individualisant, en lui donnant autonomie d'existence. Une problématique se dénoue par la mise à jour d'une nouvelle topologie de l'être. Si le critère auquel on peut reconnaître une problématique spontanée est, selon l'expression de Jankélévitch, la présence d'un élément thanatologique dans la situation, l'existence des sociétés humaines d'aujourd'hui manifeste un aspect thanatologique net dans un domaine très vaste. Le rapport de l'homme à l'automatisme technique. L'intérêt que présente ce champ nouveau pour la pensée philosophique est que, pour la première fois dans l'histoire, c'est l'activité technique qui appelle la réflexion philosophique à son secours. Il est donc possible que le geste philosophique, nécessaire pour opérer la modification topologique soit, dans ce cas, particulièrement difficile et aussi particulièrement fécond, tant par ses résultats pour la technique, invasion en retour, que par les modifications structurales qui auront été nécessaires dans la pensée philosophique. Comme dans tous les cas antérieurs, la pensée philosophique devra se présenter avec tous ses instruments, toute l'universalité de sa culture et la force de ses moyens. Mais il peut se faire que cette épreuve la modifie, l'oblige à se réorganiser et à prendre conscience d'elle-même d'une manière neuve. Car la technique ne contient pas seulement les éléments d'une situation humaine pouvant s'expliquer en termes humains. Elle renferme les rapports de l'homme et du monde, d'une nature et d'une conscience. En raison peut-être de cette nature mixte, la technique avait été considérée jusqu'à ce jour comme une servante sans problème, sans intériorité, sans autonomie. Le préjugé social qui conduit au mépris des serviteurs avait rejeté la technique hors de la réflexion claire. Elle était utilisée mais non pensée. Or, cette nouvelle problématique ne pourra entrer dans la conscience philosophique sans que cette dernière ait assez universalisé ses schèmes pour pouvoir penser de manière adéquate l'opération technique. On peut considérer comme un nouveau discours de la méthode l'ouvrage de Norbert Wiener paru en 1948 et nommé Cybernetics, avec le sous-titre suivant. Control and Communication in the Animal and the Machine. Norbert Wiener est professeur de mathématiques à l'Institut de technologie du Massachusetts. Il est aussi guest investigator à l'Institut national de cardiologie de Mexico. L'auteur explique que le mot de cybernétique a été choisi pour désigner le domaine entier de la commande et de la communication, d'après le mot Kybernet, pilote. D'autre part, en choisissant ce vocable, Norbert Wiener se plaît à reconnaître que la première publication importante sur les mécanismes de réaction est un article sur les régulateurs qui a été publié par Clerk Maxwell en 1868, et que governor, régulateur, dérive d'une corruption latine de Kybernet. L'auteur désire d'autre part se référer au fait que les machines de pilotage d'un bateau sont naturellement l'une des formes les plus anciennes et les mieux développées des mécanismes de réaction. Cybernetics, page 19. Norbert Wiener, qui a été ainsi amené à baptiser cette discipline nouvelle dans l'été 1947, indique les circonstances de sa naissance. Elle résulte d'un programme de travail entrepris par Norbert Wiener en collaboration avec le Dr Arturo Rosenbluth, depuis plus de 10 ans. Le Dr Rosenbluth, collègue et collaborateur du regretté Dr Walter B. Cannon, dirigeait une série de séances de discussion sur la méthode scientifique. Les participants étaient surtout de jeunes hommes de sciences de l'école de médecine de Harvard. On se réunissait pour dîner autour d'une table ronde dans le Vanderbilt Hall, sans préséance. Après le repas, quelqu'un, membre du groupe ou invité, devait lire un exposé sur un sujet scientifique, dans lequel on accordait une grande place aux questions de méthodologie. Il fallait montrer un sens critique aigu, généreux mais sans réserve. C'était une parfaite catharsis pour les idées trop peu élaborées, half-baked, à moitié cuites, pour une insuffisante autocritique, pour une confiance en soi exagérée, et pour la pompe, page 7. Au cours de ces réunions,
on découvrit que les terrains les plus FE pour le développement des sciences sont ceux qui ont été négligés comme étant des no man's land entre les différents domaines constitués. Or, depuis Leibniz, personne peut-être, déclare l'auteur, n'a pu embrasser l'ensemble de l'activité intellectuelle de son époque. Depuis ce moment, la science a été de plus en plus le travail de spécialistes, dans des domaines qui manifestent une tendance à devenir de plus en plus proches. Il y a 100 ans, il n'y avait plus de Leibniz, mais il y avait un Gauss, un Faraday, un Darwin. Aujourd'hui, il y a bien peu de savants qui puissent se donner le titre de mathématicien, de physicien, de biologiste, sans réserve. Chacun est topologiste, acousticien, spécialiste des coléoptères. Chacun est rempli du jargon de son domaine, et connaît toute la littérature qui le concerne, et toutes ses ramifications, mais la plupart du temps, il considère le sujet voisin comme quelque chose qui appartient à son collègue, à la troisième porte dans le couloir, et il considère tout regard sur son propre territoire comme une injustifiable violation de monopole. Page 8. Ces domaines spécialisés se développent incessamment et envahissent de nouveaux territoires. Le résultat est semblable à celui que produit l'invasion simultanée de l'Oregon par les colons des États-Unis, de l'Angleterre, du Mexique, de la Russie, un enchevêtrement inextricable d'exploration, de noms, de lois. Il y a des domaines du travail scientifique, comme nous le verrons dans le corps de cet ouvrage, qui ont été explorés à partir des différentes frontières des mathématiques pures, de la statistique, de la théorie des machines électriques et de la neurophysiologie, domaines dans lesquels chaque notion reçoit de chaque groupe un nom particulier, dans lesquels un travail important a été fait 3 fois ou 4 fois, pendant que quelque autre travail important est différé par l'indisponibilité dans un domaine de résultats qui sont déjà devenus classiques dans le champ voisin. Cybernetics, page 8. Telle est donc l'origine de la cybernétique selon Norbert Wiener. La volonté d'explorer les espaces blancs de la carte de la science. Comme nous le voyons, cette œuvre ne peut être que collective. D'autre part, elle n'est pas une spécialité, car ces espaces blancs de la carte de la science ne sont peut-être pas au même niveau que les domaines déjà établis, reconnus, théorétisés. Passer d'une multitude de spécialités au niveau des espaces blancs, c'est peut-être changer de niveau et ce changement est l'accès à un domaine réflexif. Il y a un geste philosophique dans cette métabésis, non point horizontal mais vertical. La cybernétique est la prise de conscience philosophique d'une problématique spontanée dont le terrain est une technologie universelle. Ici, nous nous permettons d'ajouter une remarque à l'exposé de Norbert Wiener traduit et cité plus haut. De quelle nature sont les relations entre les différents domaines du savoir scientifique? Ces relations sont de 2 espèces profondément différentes. Une science peut rencontrer une autre science par empiétement progressif sur son objet. C'est l'image de la colonisation de l'Oregon. Ainsi la biologie étudie les formes cristallines parce que les virus filtrants se présentent sous forme cristalline. Mais une science peut rencontrer une autre science parce qu'elle a besoin d'elle comme technique à l'intérieur d'un domaine dont elle ne cherche pas à sortir. Ici il n'y a pas antagonisme dans l'objet, mais conflit possible dans l'incorporation à un domaine d'une science vassale par une science suzeraine. Il faut alors que les 2 méthodes, vassale et suzeraine, puissent s'accorder. D'où une exigence de compatibilité entre 2 ou plusieurs méthodes scientifiques. C'est ainsi que la neurologie fait appel à la physique comme science vassale pour analyser au moyen de filtres de fréquence les potentiels complexes que révèle l'électroencéphalographie, analyseur de Gray-Walter. Or, dans chaque domaine, la science vise une théorétisation de l'expérience. Le geste scientifique est libre. Seul importe le résultat théorique de ce geste. L'activité opératoire de la science n'a, dans chaque domaine, qu'un seul contrôle. La compatibilité avec l'expérience, donc avec l'objet. Ici, au contraire, lorsqu'une science a besoin d'une autre science qu'elle engage comme technicienne, les rapports entre ces 2 sciences sont des rapports de compatibilité opératoire.
À la compatibilité avec l'objet vient se surajouter une requête de compatibilité méthodologique. Nous comprenons alors pourquoi les rapports d'homme à homme entre chercheurs prennent tant d'importance aux yeux de Norbert Wiener. L'acte scientifique est accompli par une pluralité de sujets qui vivent en symbiose intellectuelle. Par là même, cette compatibilité opératoire, norme de ce groupe de sujets, devient suprascientifique. Si la science se borne à être connaissance théorique et spécialisée d'un objet. Dans la compatibilité opératoire interscientifique, sinon suprascientifique, se découvre un mode de relation à l'objet qui n'est plus seulement scientifique mais technique. Car la relation technique sujet-objet est plus riche que la relation scientifique. Cette dernière est abstraite et porte sur le cas limite d'un objet non modifié par la prise de connaissance, et sans relation avec le monde, système isolé. Dans la relation technique au contraire, l'objet est envisagé dans la totalité concrète de ses aspects, dans sa relation avec le sujet connaissant et avec le monde. Le no man's land entre les sciences particulières n'est pas une science particulière, mais un savoir technologique universel, une technologie interscientifique qui vise non un objet théorique découpé dans le monde, mais une situation. Cette technologie des situations peut penser et traiter de la même manière un cas de vertige mental chez un aliéné et un tropisme chez un insecte, une crise d'épilepsie et un régime d'oscillation de relaxation dans un amplificateur à impédance commune d'alimentation, un phénomène social et un phénomène mécanique. Il suffit pour définir l'intérêt et la nature de la cybernétique, cette technologie interscientifique, de faire comprendre qu'elle ne cherche pas à identifier un processus compliqué à un processus plus simple, comme on le croit très vulgairement, par exemple la pensée humaine au fonctionnement d'un système mécanique, mais à établir des équivalences entre différentes situations dans lesquelles le savant peut se trouver en présence de tel ou tel objet. Le psychiatre, le médecin, l'électronicien, le sociologue, le biologiste, peuvent se trouver dans des situations équivalentes en présence d'objets très différents, chacun dans son domaine. Une situation peut être dite équivalente à une autre quand le même geste technique modifie ces situations de la même manière. L'équivalence n'est pas une identité dans la nature des objets, mais dans l'activité opératoire que l'on doit exercer sur eux pour les modifier de la même manière. C'est une analogie si l'on entend par analogie non un rapport d'identité, ressemblance ou similitude, mais identité de rapport, et en précisant qu'il s'agit de rapports opératoires. Mais pourquoi cet aspect du rapport technologique entre les sciences se nomme-t-il cybernétique? Auguste Comte l'eût nommé philosophie. C'est qu'en vérité la considération de la commande et des relations de communication dans l'objet est un bon critère pour désigner l'attitude opératoire du savant en face de son objet. L'objet est considéré comme un tout qui évolue, qui est capable de se gouverner ou tout au moins de réagir aux impulsions qu'il reçoit d'une façon particulière qui témoigne d'une élaboration individuelle par l'objet des messages qu'il reçoit. Ces rapports avec le monde ne sont pas de simples influences, des échanges actifs ou passifs d'énergie instantanée. L'objet est considéré ici comme un système holique qui a avec le monde les rapports d'un individu avec un milieu, ou d'un individu avec une société, ou encore d'une société avec une société. Il ne faut donc pas commencer par définir un objet de la cybernétique, comme on définirait l'objet de la cristallographie ou de l'optique, mais au contraire définir l'attitude cybernétique chez le savant, attitude que l'on peut avoir en toute discipline. La cybernétique représente l'attitude phénoménologique dans la réflexion scientifique. On aurait pu la baptiser d'un autre nom. Par exemple, étiologie, ou organologie, parce que la situation cybernétique est celle où l'être devient en quelque mesure causa sui, par la récurrence de causalité, ou parce que la relation holique et la conduite holique apparaissent quand un être possède une structure, comme l'a montré Goldstein dans son étude sur la structure de l'organisme. N'y a-t-il pas pourtant un certain nombre de sciences qui sont radicalement étrangères à la pensée cybernétique?
La réponse doit dépendre du niveau de développement de ces sciences. Chaque recherche commence par être analytique et par supposer que la mesure ne modifie pas l'objet. Puis, ayant atteint un plus parfait développement, elle substitue à cette première considération de l'objet une appréciation holique, dans laquelle l'évolution, continue ou discontinue, de l'objet, et la relativité de la mesure au mesurant peuvent être scientifiquement appréciées. Ainsi, la biologie des combustions, traitant l'organisme comme un moteur thermique dont les performances peuvent être mesurées par la chambre calorimétrique, exclut la cybernétique, la biologie neurologique, ou l'étude de la régulation hormonale dans l'organisme, appelle au contraire la conceptualisation opératoire de la cybernétique. Dans le premier cas, en effet, ce qui est vrai de tout l'organisme l'est aussi d'une partie. Dans le second cas, la considération holique est primordiale. Dans cette définition du sens de la cybernétique, il faut distinguer de l'attitude cybernétique, ou attitude holique, valable dans toute science ayant atteint un degré suffisant de développement. Les recherches techniques d'automatisme. L'automatisme n'est pas la cybernétique. Il est un secteur de la technique qui, de par sa situation, est obligé d'établir des relations entre des opérateurs humains et des machines automatiques. C'est l'automatisme appliqué, construisant des mécanismes utiles. À côté de cet automatisme appliqué, on peut concevoir un automatisme pur, ou automatisme théorique, qui construirait des montages de physique et instituerait des expériences de biologie qui auraient pour seule fin d'étudier la conduite holique d'un ensemble. L'homéostate de Ashby est un exemple d'objet pour une technologie de l'automatisme pur. Il peut ainsi y avoir une technique pure, comme il y a une science pure, et cette technique pure est la cybernétique. 5 ans se sont écoulés depuis la parution de l'ouvrage de Norbert Wiener. Le même auteur a poursuivi l'application que le dernier chapitre de Cybernetics faisait de la nouvelle méthode à la sociologie dans son nouvel ouvrage traduit en français sous le titre de Cybernétique et société. Par ailleurs, plusieurs auteurs, en France et hors de France, ont accompli un effort remarquable pour faire entrer la cybernétique dans le domaine de la réflexion philosophique. Parmi eux, Couffignal dans Les machines à penser a poursuivi de manière approfondie, sérieuse et honnête une belle étude commencée dès 1933, dans son ouvrage sur les machines à calculer, leurs principes, leur évolution. Pierre de Latil a fait une très belle tentative de synthèse, approfondie et réflexive, dans La pensée artificielle, Introduction à la cybernétique, 1953. Louis de Broglie a institué des conférences de cybernétique, et la revue d'optique a publié les résultats de ces réunions, qui groupent les exposés de Fortet, Indjoudjian, Blanc-Lapierre, Aigrin, Oswald, Gabor, la cybernétique, théorie du signal et de l'information, réunion d'études et de mise au point tenue sous la présidence de Louis de Broglie, 1951. Un ingénieur ingénieux a su intéresser les jeunes gens à ces problèmes. Et pourtant, malgré des tentatives aussi variées, des efforts aussi beaux, on doit dire que la cybernétique n'a pas franchi, en France, le seuil de la pensée philosophique. Il serait aussi juste d'ailleurs de dire que la pensée philosophique n'a pas franchi le seuil de la réflexion cybernétique. Les philosophes, jusqu'ici, ont surtout pris position contre ce qu'ils croient être la cybernétique, envahisseur possible de terrains réservés, danger pour la liberté et la dignité humaine, épigone dangereux du vieux scientisme, peut-être matérialiste. Certes, il est facile de faire la psychanalyse du goût pour la cybernétique, en confondant cybernétique et construction de robots. Il est facile, au moyen de sarcasmes ou de remarques marginales, de jeter le ridicule sur des tentatives nouvelles. Dans quelque société que ce soit, le mécénéisme a une carrière assurée. Mais si l'ensemble des philosophes constitue un corps social, un ordre des philosophes, qui se préoccupe de se défendre contre l'introduction d'une pensée nouvelle sans la connaître, on peut penser que la réflexion philosophique a disparu de cet ordre des philosophes,
capable seulement de traduire ou de reprendre le passé, non d'inventer. Si nous devons entrer dans un nouveau Moyen Âge où l'on confondra, volontairement ou par manque d'information, mythes populaires et recherches de savants, charlatanisme et travail constructif, ce n'est pas aux philosophes que revient la tâche de défendre une société vieillie ou une pensée officielle contre le danger apparent d'une réforme intellectuelle. Cette psychanalyse défensive, qui fait le bilan du mythe et de la réalité dans la cybernétique pour la réduire à une théorie de l'information, confond l'amour populaire pour le robot et la technologie des systèmes holiques. Un robot n'a rien de cybernétique. Le robot commence avec la statue, Andrea, imitation immobile de l'homme, pur xoanon, image taillée dans le bois, immobile et figée, aux deux jambes réunies en un tronc unique, que Dédale rend fuyard et plus semblable à l'homme en lui déliant les jambes, et auquel la décadence grecque ajoute la profondeur du regard en creusant les prunelles. La statue de même nom, qui rendait des sons lorsque le soleil la frappait à l'aurore, est un robot. Le robot est une imitation de l'homme dont la finalité fonctionnelle est d'imiter l'homme. Le robot suppose donc un spectateur pour lequel l'illusion existe, un troisième terme qui est la conscience spectatrice au-delà de l'imitateur et de l'imité. Au contraire, l'automate n'a pas pour fin d'imiter, ni pour objet l'illusion. Il ne suppose pas une conscience spectatrice. Il a pour fin d'accomplir une tâche sans être dirigé par un homme, c'est-à-dire d'être un système holique, qui a en lui la source et le principe de la direction de son mouvement. Comme Couffignal le note parfaitement dans son étude sur les machines à penser, l'automate accomplit une tâche que l'homme pourrait accomplir, non pas en imitant l'homme, mais selon des méthodes parfois extrêmement différentes. Ainsi, la machine à calculer de l'Institut Blaise Pascal emploie un système de numération binaire que l'homme ne pourrait employer qu'avec une extrême tension d'esprit et en acceptant une grande incommodité. L'homme au contraire aboutit au même résultat en employant un système de numération décimale, qui serait très encombrant et paralysant pour une machine importante, exigeant un beaucoup plus grand nombre d'organes. L'automate est donc fondé sur le principe d'équivalence des méthodes permettant d'accomplir une même fonction, chaque structure entraînant l'usage d'une méthode adéquate à la structure. On voit donc que la théorie de l'automatisme ne peut en aucune manière conduire à une réduction de l'homme en robot. Le robot n'est point objet de la cybernétique. En effet, un robot n'est pas nécessairement un automate. On peut concevoir un robot hétéromate, mu par quelques dispositifs de télécommande. D'ailleurs, même quand le robot est automate, il est rare qu'il accomplisse une autre action que le déroulement d'un mécanisme préformé, réglé par l'ouvrier constructeur. Son fonctionnement n'est pas celui d'un système holique. On reconnaît le fonctionnement d'un système holique à ce que l'activité du système est modifiée d'une façon permanente par les résultats de cette activité. La relation avec le monde est alors intégrée au déroulement du mécanisme, qui devient mécanisme téléologique. Cette récurrence des effets de l'activité sur l'activité se nomme réaction, feedback, ou résonance interne. Avec la réaction commence le système cybernétique. Pour classer des systèmes souvent confondus, nous devons établir une hiérarchie entre trois groupes. Celui des robots, pures imitations. Celui des automates sans réaction. Par exemple une horloge, automate dont la fonction est de sonner les heures, une boîte à musique avec ou sans figurine. Enfin, celui des automates à réaction, par exemple un moteur thermique à régulateur automatique, un système de chauffage à thermostat, un poste de pilotage automatique pour un navire, le régulateur nommé « governor », que les universités américaines emploient sur les voitures prêtées aux professeurs, et qui ferme l'admission du carburateur lorsque le conducteur veut rouler à une vitesse excessive. Ce dernier dispositif répond à deux milieux. Le milieu géographique et le milieu humain représenté par le conducteur. La voiture a toute sa puissance en côte, mais perd sa puissance lorsque, en plaine ou descente, le conducteur accélère trop.
À part de ces trois groupes fondamentaux se trouvent les systèmes à déclenchement réflexe. Ce sont les automates du deuxième groupe ou du troisième groupe, dont l'entrée en activité est conditionnée par un message extérieur. Tel est l'ensemble escalier roulant et cellules photoélectriques, ou l'ensemble oscillateur à capacité externe et relais commandant lampe ou figurine. Le déclenchement automatique est du deuxième groupe, déterminé, sans réaction. Une machine à calculer est de cette espèce, car elle n'a pas de relation réactive avec l'accomplissement de son activité par ses conséquences dans le milieu extérieur. Le programme donné à la machine agit comme message extérieur qui prédétermine les actions à accomplir, ainsi que l'inscription des données. Il n'y a pas de milieu pour une machine à calculer. Le calcul fini, la machine inscrit ses résultats dans un langage clair pour l'opérateur, mais ce dernier terme de l'opération ne modifie pas l'accomplissement de l'opération de calcul, puisque celle-ci est terminée. On peut accepter le terme de « machine à penser » proposé par Couffignal, mais à condition de préciser, comme le fait d'ailleurs l'auteur, qu'il s'agit ici de la pensée logique, c'est-à-dire d'une pensée qui se déroule d'après une axiomatique fermée, ou saturée. Dans le même ordre d'idées, on peut nommer « machine à vivre » les machines téléologiques comme le « governor », si l'on entend par vie le pouvoir d'adaptation, ce qui ne veut pas dire que ces machines pensent ou vivent, mais accomplissent dans un cas particulier, des modifications mécaniques, électriques, chimiques peut-être, quoique cette voie soit restée presque inexplorée, équivalent à l'accomplissement d'une fonction logique ou vitale. On peut regretter seulement que certains chercheurs, après avoir constitué un automate du troisième groupe, de ceux qui établissent la compatibilité de leur activité et de son effet dans le milieu, l'ait extérieurement transformé en robot, faisant de sa résonance interne et du déclenchement automatique de ces mécanismes une analogie avec les instincts et les réflexes vitaux. L'homéostate de HB, pur automate sans aspect de robot, est plus intéressant, en ce sens, pour la réflexion philosophique que les tortues électroniques de Grey Walter dont la presse a trop popularisé la pantomime surprenante. M. Ruyer a parfaitement raison de dénoncer la soif de merveilleux qui pousse à chercher des robots, la cybernétique, mythe et réalité. Mais il ne suffit pas de définir le sens de la théorie cybernétique. Il faut aussi montrer quelles modifications préliminaires sa compréhension exige dans la réflexion philosophique, et quelle transformation la prise de conscience philosophique peut amener dans la théorie cybernétique elle-même. Tout d'abord, la théorie cybernétique oblige la pensée philosophique à modifier certaines notions de base, par exemple celles de causalité et d'individu. Le problème de la causalité est resté ouvert dans la pensée philosophique, depuis Malebranche et Berkeley jusqu'à Jean Laporte. C'est que la notion de causalité ne peut prendre un sens que grâce à une ontologie préalable, à une théorie de la structure, de l'énergie potentielle et de la modulation. Considérons par exemple, en théorie cybernétique, un relais continu. Nous définirons un système dans lequel une énergie d'alimentation, énergie potentielle, s'actualise plus ou moins dans un effecteur, le passage de l'énergie potentielle à l'effecteur étant conditionné par la résistance variable qu'est le modulateur, résistance elle-même commandée par le degré d'une grandeur dont seul compte le degré et non la quantité d'énergie effectivement apportée au modulateur. Cette dernière grandeur, que l'on peut nommer la forme de commande, ou le signal, peut être dite une forme sans force, tandis que l'énergie potentielle de l'alimentation est une force sans forme. L'effecteur reçoit la synthèse du signal et de l'énergie potentielle, à savoir une force informée, que l'on nomme une énergie modulée par un signal. Un modulateur est donc un système qui fait la synthèse d'une forme et d'une force, grâce à une résistance variable insérée entre la source d'énergie et l'effecteur, et dont la variation est gouvernée par une forme signal. Par exemple, un tube électronique, triode, un amplificateur magnétique, un amplificateur à diélectrique, un transistor, sont des modulateurs.
La valve d'admission de vapeur dans un moteur thermique est un modulateur, de même que le disque perforé d'une sirène. Tout modulateur comporte deux entrées, entrée d'énergie, ou alimentation, et entrée de signal, cette dernière étant en général seule nommée entrée, et une seule sortie. De plus, la manière dont la forme conditionne la force dans le modulateur constitue la structure de ce dernier. Elle comporte des seuils, supérieurs et inférieurs, et une pente, ou une courbe caractéristique de pente, caractérisant la manière dont la forme conditionne la force par variation de la résistance insérée entre alimentation et effecteur. Dans un modulateur parfait, la résistance d'entrée serait infinie, et la résistance variable pourrait varier de l'infini jusqu'à zéro. D'autre part, la source d'énergie potentielle aurait une résistance interne nulle. En fait, tout modulateur est imparfait, c'est-à-dire que tout modulateur est en quelque mesure un mélangeur. La résistance d'entrée n'étant pas infinie, et étant en relation avec la résistance variable insérée entre alimentation et effecteur, il y a retour de causalité du groupe alimentation-effecteur sur la forme signal. La forme ne peut donc pas être véhiculée par une énergie aussi faible qu'on le veut. Le rapport entre alimentation et effecteur nécessite que la forme signal soit apportée sous forme d'une énergie finie, inversement proportionnelle à la résistance du circuit de commande. On arrive donc à ce résultat pratique qu'un modulateur est d'autant plus parfait que la récurrence de causalité du circuit effecteur sur le circuit de commande est faible, et que le rapport entre la résistance variable et la résistance d'entrée est élevé. C'est pourquoi un amplificateur à courbe de réponse linéaire et à gain très élevé se rapproche des conditions du modulateur parfait. C'est pourquoi également un tube tétrode est un meilleur modulateur qu'un tube triode. La grille écran, s'interposant entre l'anode et l'ensemble grille cathode, maintient constantes les propriétés de l'espace grille cathode, réduisant au minimum la récurrence des modifications de la résistance interne de la lampe sur le circuit d'entrée. Cette propriété modulatrice est plus parfaite encore dans les pentodes à grande résistance interne, où la grille suppresseur empêche le retour de l'émission secondaire d'électrons par l'anode perturbant le sens de transfert cathode-anode sur lequel repose la fonction modulatrice. Nous découvrons ainsi que tout amplificateur est un modulateur, ce qui ne signifie pas que tout modulateur soit un amplificateur. Amplificateur est espèce du genre modulateur. Le modulateur simple étant défini, nous pouvons étudier un modulateur complexe à plusieurs entrées de forme signaux, cas d'un tube pentagrill à deux grilles de commande également ou différemment éloignées de la cathode. Double triode à anode et cathode réunies et à grilles séparées, qui conditionnent toutes deux la résistance variable cathode-anode. Nous pouvons aussi étudier le cas complexe de deux modulations successives, au cas où l'énergie potentielle de l'alimentation comporte déjà une modulation. Quels sont les systèmes de compatibilité entre ces deux modulations? Y a-t-il prévalence d'une modulation sur une autre? À quelle grandeur est due cette prévalence? Ici par exemple, nous trouvons que la condition pour qu'une forme de commande puisse moduler complètement une énergie déjà modulée est qu'un élément individuel de modulation. Par exemple, dans le cas d'une tension sinusoïdale, un cycle, dans la forme modulante occupe une durée grande par rapport à la durée du plus long élément individuel de modulation de l'énergie d'alimentation déjà modulée. Il faut donc que le plus court des éléments individuels de modulation dans la forme modulante soit long par rapport au plus long des éléments individuels de modulation de l'énergie d'alimentation. Dans le cas particulier de forme sinusoïdale de fréquence constante, cette condition devient simple. La fréquence du signal modulateur doit être inférieure à la fréquence de l'énergie modulée. Mais on peut énoncer une forme statistique de ce rapport entre deux modulations. La durée moyenne d'un élément de forme modulante ne peut être inférieure à la durée moyenne d'un élément de l'énergie à moduler. La quantité d'information apparaît donc ainsi non comme un donné à mesurer,
mais comme une grandeur qui peut être déterminée d'avance dans la théorie générale du modulateur complexe. Dans le cas particulier où la fréquence modulante et la fréquence modulée sont identiques, il ne peut y avoir dominance d'aucune des deux modulations sur l'autre. Il n'y a pas synthèse d'énergie et de forme dans le modulateur, mais seulement conditionnement de la quantité d'énergie envoyée à l'effecteur par le rapport de phase entre la forme signal et la modulation de l'énergie d'alimentation. Nous avons alors dans ce cas un fonctionnement purement énergétique du modulateur. C'est le cas du tiratron fonctionnant en courant alternatif de même fréquence pour les tensions anodiques et les tensions de grille de commande, et utilisé en variateur n'absorbant pas d'énergie. Remarquons enfin qu'une théorie générale du modulateur incorpore comme cas particulier les dispositifs de réaction positive ou négative, feedback, contre-réaction, récurrence de causalité, causalité circulaire. En effet, si on prend une partie de l'énergie modulée arrivant à l'effecteur, et qu'on la ramène sur l'entrée comme signal de commande, on obtient, selon la valeur du déphasage imposé dans ce rapport, un effet de facilitation ou d'inhibition, et selon l'amplitude du report, une inhibition ou facilitation plus ou moins grande. La réaction transforme un modulateur simple en modulateur complexe dans lequel deux formes signaux se combinent, l'une étant la résultante de l'application de l'autre au modulateur, affectée d'un déphasage déterminé. La réaction se rattache donc au cas du modulateur complexe recevant deux signaux de fréquence identiques. Il résulte de ces principes que le mot de causalité n'est pas univoque. Dans un modulateur, l'énergie d'alimentation est cause par rapport au phénomène dont l'effecteur est le siège. Mais la forme signal est cause également. D'autre part, la structure du modulateur est cause de certaines caractéristiques apparaissant dans l'effecteur et qu'on ne peut expliquer ni par l'énergie d'alimentation, ni par la forme signal. De plus, il peut y avoir équivalence d'une cause et d'une autre. Ainsi la réaction positive ou négative, dans le cas d'une concordance de phase ou d'un déphasage de 180 degrés, se comporte exactement comme une modification des caractéristiques internes du modulateur, diminution ou augmentation de la pente. Nous sommes donc amenés à distinguer trois genres de causes. Cause formelle, forme signal, cause énergétique, énergie d'alimentation, qu'on peut nommer aussi cause efficace, et cause structurale, ou conditionnelle, la structure interne du modulateur, avec des équivalences possibles entre ces trois ordres de causes. Ainsi la combinaison de deux causes formelles équivaut à une cause structurale, et des incompatibilités ou des compatibilités. Ainsi une modulation conserve sa valeur de forme signal même si elle apparaît comme prédétermination de l'énergie d'alimentation, pourvu que ces éléments individuels de modulation soient grands par rapport aux éléments individuels de modulation donnés à l'entrée du modulateur. La dominance d'une forme sur une autre forme résulte donc non de la manière dont elle apparaît dans le modulateur, mais uniquement de l'amplitude temporelle de ces éléments individuels. Une forme qui a des éléments plus amples que ceux d'une autre est dominante par rapport à cette dernière. Le modulateur joue donc aussi le rôle de comparateur de forme. L'amplitude temporelle d'une forme est son pouvoir de gouverner, son pouvoir modulateur. La forme la plus ample se traduit dans l'effecteur par des modifications plus profondes que celles qui sont causées par les formes dont les éléments individuels sont moins amples. Nous n'avons défini ici que la modulation temporelle, avec l'idée d'éléments individuels de modulation, mais rien n'empêche de penser qu'une traduction des formes spatiales en formes temporelles soit possible. Nous savons déjà qu'une énergie affectée d'une fréquence déterminée peut véhiculer une information concernant des détails spatiaux grands par rapport à sa longueur d'onde, mais non des détails plus petits. C'est le cas de la lumière employée pour observer un réseau, qui ne nous apporte plus une image du réseau, mais qui est profondément perturbée par sa relation au réseau de maille convenable, comme lorsque deux fréquences identiques s'affrontent dans un modulateur. La causalité apparaît ainsi dans son cas le plus général comme une compatibilité entre formes,
énergie et structure dans un système considéré de manière holique. Cette définition ne juge pas du fait que la causalité puisse être externe ou interne, ou partiellement externe et partiellement interne. Nous trouvons même une équivalence possible entre une causalité interne et une causalité externe. La réaction, causalité interne, est équivalente à la causalité externe qui résulte d'une identité de modulation dans la forme signal et l'énergie d'alimentation. Une compatibilité prédéterminée des deux causes externes équivaut à une causalité interne, et se traduit de la même manière en facilitation ou inhibition. On comprend donc qu'il soit difficile, dans le cas de l'être vivant, d'assigner avec sécurité une cause interne ou une cause externe à certains états comme l'inhibition ou la facilitation, la dépression ou l'exaltation. Cette formule d'équivalence peut même avoir un sens plus profond, et désigner un passage possible de l'intériorité à l'extériorité. Nous avons voulu prendre ici un exemple de pensée holique conforme à la méthode d'induction cybernétique. La méthode d'induction cybernétique, posant tout événement dans le système holique où il prend naissance, est seule à pouvoir rendre compte des essences particulières. Elle est ontologique sans être substantialiste. Elle aboutit à un réalisme épistémologique des structures, extrêmement différent du scientisme analytique. Elle doit être appliquée à la sociologie et à la psychologie. Elle peut seule définir fonctionnellement l'individualité, la causalité, saisissant les états et les niveaux de ces différentes fonctions. Mais en retour, la méditation philosophique apporte une conceptualisation inductive par laquelle elle synthétise et universalise les notions techniques de cybernétique. Cette universalisation doit retentir sur la technique cybernétique elle-même. Nous saisissons en effet qu'un procédé capital d'induction cybernétique est le principe d'équivalence fonctionnelle, que nous avons plusieurs fois employé dans les deux exemples précédents et que nous avons découvert chez Couffignal dans le cas particulier de la machine à calculer. Or, ce principe nous permet de penser qu'un mode de fonctionnement, une organisation temporelle de fonctions, équivaut à une structure. Inversement, une structure équivaut à un mode de fonctionnement. Peut-on supposer dès lors qu'un mode de fonctionnement peut créer une structure, se fixer sous forme de structure? Car on sait déjà que toute structure permanente peut se traduire par une série de fonctionnements instantanés ou plus ou moins durables. Mais ne peut-on supposer que le passage inverse est possible, à savoir la transformation d'un fonctionnement instantané en structure durable? Cette question oblige la philosophie à poser à la physique et à la biologie le problème des limites. À partir de quel moment un fonctionnement conduit-il le système holique dans lequel il se produit à changer brusquement de structure? Nous saisissons bien en physique quelques cas particuliers de ces transformations de fonctionnement en structure. Mais ces structures ne sont à proprement parler que des états. Toutefois, la condition de discontinuité, dans un système à fonctionnement quantique, confère une relative capacité de transformation de fonctionnement en structure. Si, par exemple, on combine à un modulateur électronique continu un tiratron, qui peut être considéré comme un modulateur discontinu à deux états seulement, tout ou rien, la présence du tiratron ne se manifeste pas tant qu'une certaine limite de fonctionnement du modulateur continu n'est pas atteinte. Cette limite peut être une tension, une durée, une intensité traduite en tension, le produit d'une tension et d'une durée, une fréquence traduite en tension, un nombre déterminé d'impulsions. Lorsque la limite est atteinte, l'amorçage du tiratron modifie la structure du modulateur continu. Tube à vide. Il peut, par exemple, modifier sa pente de conversion. Avec deux tiratrons, on peut obtenir la réversibilité de la modification du modulateur, mais le caractère quantique de cette modification est conservé. Toutefois, l'étude des fonctionnements quantiques n'a peut-être pas été poussée assez loin en physique et en biologie. Nous voulons dire par là que l'étude de ces fonctionnements a été faite dans des cas particuliers, mais que l'universalisation cybernétique des fonctionnements modificateurs de structure n'est pas encore faite.
La réflexion philosophique peut susciter sur ce point le travail cybernétique. Il y aurait intérêt par exemple à ce que le sens des recherches biologiques évoquées par André Goudot dans l'ouvrage Les quanta et la vie puisse s'intégrer à une cybernétique élargie. L'enjeu de cette étude serait grand pour la théorétisation des disciplines comme la psychologie ou la sociologie, ainsi que pour les études de l'automatisme. Jusqu'ici en effet, la psychobiologie avec Pavlov et son élève et continuateur Popov a élaboré la notion de cyclochronie. Or, nous pensons que deux types de cyclochronie sont possibles. Une cyclochronie continue ou une cyclochronie quantique. Les travaux de Popov, auxquels nous avons eu l'honneur d'assister partiellement au cours de l'année 1951, montrent l'existence de formes élémentaires et de formes élaborées de cyclochronie quantique. En universalisant cette idée, et en représentant l'être vivant comme un système holique à structures alternantes, nous aboutissons à une très importante hypothèse. Pour l'être vivant, trois opérateurs de causalité entrent en jeu dans le rapport de l'intériorité individuelle à l'extériorité, milieu ou autres individus. La forme dont l'aspect le plus simple est la qualité, la quantité qui s'applique aux rapports énergétiques, et enfin la phase, qui résulte du rapport entre la forme et la structure interne du vivant. L'opposition entre qualité et quantité ne peut se comprendre que grâce au terme phase. Or, on envisage la plupart du temps comme modèle de cyclochronie les cyclochronies continues du type des cyclochronies trophiques simples, faim-absorption de nourriture, fatigue-sommeil, nuit-jour, saison. Or, dans une cyclochronie continue, la phase ne présente pas d'aspect critique. Un retard ou une avance de phase se traduit seulement par une inhibition ou une facilitation plus grande. La variation continue de phase produit une variation continue d'effet. Au contraire, si l'être vivant possède des fonctions soumises à une cyclochronie quantique, nous voyons apparaître deux phénomènes fondamentaux. 1. Une indétermination de phase d'une demi-période. 2. Comme corollaire de cette indétermination, la capacité que possède une avance ou un retard infime de phase d'inverser la structure du système holique, lorsque, dans un régime cyclochronique quantique, la limite de la phase critique est franchie. Que la cyclochronie quantique soit interne ou externe, dès que cette cyclochronie se produit non dans un régime continu mais dans un régime d'impulsion, nous voyons que le système holique possède deux propriétés. La première, de rétablir un ordre à partir d'un désordre compris entre certaines limites, grâce à l'indétermination de phase. La seconde, d'inverser la structure du système holique lorsque la limite de la phase critique est franchie. S'il est vrai que la qualité est la forme la plus simple, nous trouverions dans ce régime cyclochronique quantique du vivant l'explication de l'inversion qualitative caractéristique de certaines affections et de certaines maladies mentales, inversion de polarité, ainsi que de l'inversion alternante forme-fond que la psychologie expérimentale a étudiée. Nous trouverions aussi corrélativement la possibilité de modifier le régime psychobiologique d'un vivant, en intervenant sur ses rapports de phase avec les événements extérieurs. L'étude approfondie du réflexe conditionné rejoint ici la psychanalyse, et aboutit à des conséquences psychiatriques ou pédagogiques importantes, en particulier dans l'appréciation des rythmes à observer et du rapport de phase à observer dans les séances de soins par rapport au rythme de la maladie, ou dans les récompenses ou châtiments par rapport au rythme des efforts. Il peut y avoir des soins aggravants et des récompenses inhibitrices à cause seulement de leur rapport de phase à la cyclochronie du sujet. Peut-être même le développement de ces considérations pourrait-il conduire à montrer que les activités mentales les plus hautes, les conduites manifestant le plus haut degré d'intégration, réalisant les inventions et les changements de structure les plus élevés et les plus féconds, se produisent lorsque la résonance interne de l'individu passe à une phase critique, s'il y a en effet une résonance interne continue, adaptative et trophique dans une cyclochronie continue, il peut y avoir une résonance interne quantique. L'être possède le pouvoir de changer sa structure,
et ce changement n'est pas une adaptation progressive mais une conversion brusque. Son aspect le plus courant, et qui devient parfaitement explicable, est l'inversion des valeurs consécutives à cette conversion. Or, ces changements de structure peuvent conduire à des états stables ou instables, et la stabilité ou l'instabilité d'un état dépend non seulement des caractères internes du vivant mais aussi du type de message qu'il reçoit du milieu, de l'activité qu'il exerce sur ce milieu, et de l'énergie qu'il en reçoit. La même méthode est applicable à l'étude des sociétés, par exemple dans l'appréciation des conditions de stabilité des régimes politiques, et des possibilités de transformation d'un système en un autre système. C'est ainsi que l'aspect d'inversion des valeurs est caractéristique des révolutions politiques ou sociales. Tout groupe social ou culturel de révoltés se caractérise par l'inversion des valeurs de la société de base. Ainsi, les surréalistes ont défini leur entreprise de révolte comme une subversion des tables de valeurs, non point seulement esthétique mais éthique. Le même phénomène s'est manifesté dans la Révolution romantique. On ne doit plus s'étonner alors de voir les surréalistes prendre Sade et Lautréamont comme maîtres. Ils trouvent en eux des modèles d'inversion axiologique, et saisissent en eux l'activité d'inversion en train de s'accomplir. Ainsi l'aspect discontinu de l'histoire de la pensée elle-même peut être envisagé au moyen de l'induction cybernétique élevée au niveau d'une méthode par la réflexion philosophique. Une série temporelle comme celle qu'offre l'histoire peut être dès lors pensée non seulement dans ses enchaînements continus et réguliers, dans ses permanences, comme avec la méthode du déterminisme analytique, mais dans ses ruptures et ses révolutions, dans ses discontinuités fondamentales. La sociologie peut recevoir une impulsion constitutive de la philosophie initiée à la méthode cybernétique. Elle peut définir en effet le niveau critique à partir duquel un groupe devient société, c'est-à-dire reçoit une structure qui l'individualise. Un certain nombre d'individus élémentaires étant réunis ensemble ne forment pas nécessairement une société, mais seulement un groupe. Ils forment une société à partir du moment où les échanges de formes, d'énergie non modulée et d'énergie modulée entre les individus atteignent un niveau suffisant pour qu'un fonctionnement holique de l'ensemble des individus soit atteint. Or, ces échanges doivent être appréciés en qualité, quantité et phase. Dès lors, on peut dire que le niveau critique pour la formation d'une société est atteint dans un groupe lorsque la possibilité, pour qu'un élément individuel de modulation d'un des individus gouverne dans un autre individu un élément équivalent, atteint 1/2. Au-dessus de 1/2, la société est stable, à 1/2, elle est instable, au-dessous de 1/2, elle est impossible et en voie de décomposition. L'équivalence des éléments individuels n'est pas nécessairement une identité d'apparence comme le pense Tarde dans son travail sur l'imitation conduisant à l'homogénéité des conduites. Elle peut être une relation fonctionnelle complémentaire, société sexuelle, couple. On peut nommer densité sociale cette possibilité pour qu'un élément d'existence individuelle suscite un élément équivalent chez un autre sujet. Cette densité sociale ne se confond pas avec l'homéostasie telle que l'exprime Norbert Wiener. En effet, la densité sociale n'est pas nécessairement autorégulatrice, car elle signifie seulement que le système holique existe, grâce à un haut niveau de résonance interne. La densité sociale exprime le niveau de cohérence de la société, mais peut conduire à des actions quantiques collectives, comme une révolution ou une émeute. Elle peut rendre la société évolutive, produire en elle un développement. L'homéostasie est au contraire produite par la réaction négative. La stabilité du groupe en tant que groupe, ou cohérence, ou densité, ne se confond pas avec son adaptation au milieu, qui implique récurrence de causalité et fonction de réaction. L'homéostasie ne peut exister que si le système holique est rattaché à un milieu dont les caractéristiques sont fixes, et si la causalité mutuelle des individus élémentaires s'exerce par l'intermédiaire du milieu,
qui fait fonction d'organe de sommation en introduisant déterminisme et stabilité. On peut poser en principe qu'une société dans laquelle la causalité intra-individuelle serait exclusivement médiate passant par l'intermédiaire de l'action de chaque individu sur le milieu serait totalement homéostatique, alors que, au contraire, une société dans laquelle la causalité intra-individuelle serait exclusivement immédiate passant non par l'intermédiaire de l'action sur le milieu mais par le truchement du pur symbolisme vocal, gestuel, postural ne serait nullement homéostatique mais parfaitement dense et quantique dans ses actions. Le premier cas est représenté par un organisme professionnel, qui est inévolutif par essence et cherche tous les moyens d'augmenter l'homéostasie. Les communautés médiates comme une église, une administration, sont de la même espèce, elles sont des sociétés continues. Le second cas est représenté par les communautés politiques, mystiques, artistiques, et par les foules. Une foule se caractérise en effet par le fait que tous les individus y sont mis dans une situation de rapports immédiats, symboliques ou physiques. Or ces communautés ont une conduite discontinue, miracle, invention, révolte. On peut prévoir par là que la structure de société la plus favorable à la recherche scientifique ou philosophique, la plus apte à favoriser l'invention, est la structure immédiate, impliquant rapport véritable entre les individus qui se livrent à une même recherche ou à des recherches différentes. Il n'est pas fortuit que la cybernétique soit sortie de l'activité d'une semblable société, et qu'elle se manifeste alors comme une discipline neuve, parce qu'elle résulte d'une invention collective. Elle est par nature une discipline collective. Enfin, on pourrait peut-être dire que la psychologie attend une méthode pour se constituer comme science. Jusqu'à ce jour, la psychologie s'est divisée en deux branches partiellement antagonistes. Le faisceau des psychologies scientifiques, qui est plutôt une exploration plus ou moins profonde du domaine psychologique à partir des frontières de la physique ou de la biologie qu'une science autonome, et la phénoménologie, soucieuse d'appréhender l'être dans son essence, et gouvernée par une préoccupation de totalité. L'infortune de la psychologie consiste en ce que, pour être scientifique, elle est obligée de dissocier son objet en l'aliénant dans des expériences ou épreuves de mesure, tandis que pour respecter son objet elle est contrainte d'abandonner la mesure. Mesure de l'inessentiel ou appréhension non scientifique de l'essentiel, tel est le supplice de Tantale imposé aux psychologues. Nous devons dire que jusqu'ici la psychologie n'a pas réussi à se constituer comme science. Le mimétisme des méthodes scientifiques pratiquées ailleurs ne suffit pas à faire une science. La psychologie sera une science à partir du jour où elle aura trouvé une unité de mesure applicable à son objet qui est, comme l'étymologie l'indique, l'âme ou la pensée. Or, la pensée n'apparaissant que dans un système holique déjà structuré, il est fort probable que la pensée ne pourra être connue que par une méthode cybernétique, posant tout phénomène comme fonctionnement d'un système holique complexe. Nous nous permettrons d'indiquer une voie de recherche sur la fonction de la conscience qui est, à première vue tout au moins, une des manifestations de la pensée. Dans le cas particulier où la conscience du sujet est conscience de soi, elle réalise une réaction positive ou négative. On peut dès lors apprécier comparativement une opération spontanée, physiologique ou psychique, et une opération réfléchie amorcée de la même manière que la précédente, mais se déroulant dans un sujet dont la conscience augmente la résonance interne. On pourra alors apprécier la différence fonctionnelle entre un système holique pourvu de conscience et le même système non pourvu de conscience. Grâce au principe d'équivalence fonctionnelle, il sera possible de savoir à quelle structure non consciente la conscience équivaut dans tel ou tel cas particulier. Comme l'introduction de la conscience est quantique, on trouvera par là quelle est l'unité individuelle de conscience. La conscience se mesurera en structures équivalentes. S'il y a plusieurs degrés de conscience, il y aura plusieurs degrés structuraux capables d'équivaloir à l'application de la conscience à un cas particulier. Un cas intéressant pour l'étude de la fonction conscience est la psychophysiologie du réflexe psychogalvanique.
Une diminution de résistance électrique des téguments accompagne généralement une émotion. Or, cette modification n'est habituellement pas connue du sujet. On peut rendre cette modification consciente en la traduisant par un signal auditif ou visuel. Ainsi, il est possible de faire gouverner par la mesure de la résistance du sujet un oscillateur à fréquence ultrasonore, qui est modulé en fréquence par la variation de cette résistance, selon le procédé habituel de la modulation de fréquence. Une impédance variable est mise en parallèle avec un circuit oscillant. Au début, avant toute émotion, cet oscillateur variable est réglé au battement zéro avec un oscillateur de comparaison. Dès que le réflexe psychogalvanique se manifeste, un battement audible de fréquence d'autant plus élevé que la variation de résistance est plus grande permet au sujet de prendre conscience de cette manifestation. Au bout d'un temps mesurable, quelques secondes, et variable selon les sujets, une nouvelle modification de résistance intervient si le sujet a pu prendre conscience du battement audible qui va en général dans le même sens que la première variation spontanée. Une troisième vague de variation de résistance peut, dans ce cas encore, se manifester. L'enregistrement des variations de résistance permet, lorsqu'on l'effectue une première fois sans battement audible, de mesurer la différence entre le déroulement d'une émotion spontanée et d'une émotion réfléchie. On peut alors caractériser la conscience comme une fonction de réaction, affectée d'un certain déphasage et possédant un certain niveau. Pour certains sujets et dans certains types d'émotions, la conscience se manifeste comme une réaction positive. Pour d'autres sujets et dans certains autres types d'émotions, la conscience amène au contraire une réaction négative. La présence de spectateurs modifie également la phase et l'amplitude de cette réaction, si bien qu'on peut définir l'émotion comme une fonction sociale du sujet, ou tout au moins une fonction comportant un opérateur de causalité sociale. La pensée, saisie ici comme conscience de soi, permet une étude caractérologique et psychosociologique. On arrive à une mesure d'équivalence, puisqu'on peut découvrir quelle émotion spontanée se déroule comme une émotion réfléchie déterminée, et comparer la structure du système holique où s'est déroulée l'émotion spontanée et celle du système holique dans lequel s'est déroulée l'émotion réfléchie. Il n'est pas jusqu'à une étude de la fonction d'invention qui ne puisse être abordée par la méthode cybernétique. Toutefois, cette dernière implique l'étude des systèmes à fonctionnement quantique, qui, comme nous l'avons indiqué, est encore impliquée dans des techniques particulières et n'a pas encore atteint le niveau cybernétique. Au terme de cette investigation, nous voyons que l'effort philosophique lui-même peut se penser cybernétiquement. L'effort philosophique, lorsqu'il se manifeste dans un domaine, est une prise de conscience d'une certaine problématique qui jusque-là existait de façon spontanée et ne pouvait se résoudre d'elle-même d'après les seuls caractères structuraux du système holique dans lequel elle se manifestait. L'effort philosophique transforme de deux manières la structure du système holique. D'abord, il apporte la réflexivité en sus des fonctions spontanées, ce qui crée une résonance interne nouvelle. Or nous avons vu que toute réaction, positive ou négative, se comportait fonctionnellement comme un changement de structure d'un système holique. Ensuite, l'effort philosophique n'est pas seulement conscience du système par lui-même dans l'isolement avec les autres systèmes. Il est apport de la culture, et la culture est une postulation de liaison avec une totalité universelle, avec le système holique, imaginaire ou réel, capable d'incorporer tous les systèmes holiques existants. L'effort philosophique apporte donc avec lui le contact avec une universalité réelle. Il intègre un système jusqu'ici isolé dans l'immense société des systèmes. Il résout une problématique particulière en l'intégrant à une problématique générale, et fait cesser la solitude des problèmes pour créer le monde des problèmes. Il ouvre donc un système pour le relier à d'autres, grâce à un changement de plan. L'effort philosophique dans son intention encyclopédique au sens hégélien du terme, modifie l'individualité des problèmes en tendant vers la problématique la plus synthétique et la plus haute.
Cette appréhension de la méthode cybernétique par la méthode cybernétique elle-même, ce cogito d'une nouvelle philosophie réflexive où la fonction se saisit elle-même dans son fonctionnement, permet, après la culmination ontologique qui marque l'équivalence entre être et agir, entre opération et structure, de fonder une axiologie. Selon la méthode cybernétique, la seule axiologie valable est une actiontologie. Norbert Wiener définit les fonctions homéostatiques et montre que les coutumes, et en général toute la normativité, ont une finalité homéostatique. Il identifie d'autre part négentropie et processus vital. Ce seraient là deux sources possibles de valeur, mais l'une et l'autre relatives. On aboutirait à la « social cohesiveness » à tout prix ou à la doctrine de Spencer. Aucun compromis entre ces deux sources de valeur n'est, à notre avis, pleinement valable. Pas plus l'homéostasie que la négentropie ne sont des modèles de valeur en elles-mêmes, mais seulement des fonctions, des mécanismes téléologiques. Pour qu'il y ait valeur, il faut qu'il y ait problématique, c'est-à-dire présence d'un élément thanatologique dans un système holique. La valeur est ce qui, pour un système holique parvenu à un état d'incompatibilité problématique, est capable de faire apparaître une nouvelle structure de compatibilité. La valeur est source de découverte de compatibilité nouvelle. La valeur est donc changement de structure. Nous savons que ces changements de structure se font de deux manières. Soit par adjonction d'une résonance interne plus parfaite, c'est la conscience, soit par élargissement du système holique. Généralement, ces deux modifications de structure sont simultanées. Nous pouvons dire par exemple que l'accès à la cybernétique au niveau de la réflexion philosophique est une valeur propre pour la cybernétique, parce que, prenant conscience d'elle-même, elle accroît sa résonance interne, dans son unité, et parce que d'autre part le système holique de la cybernétique se trouve accru par l'import de la culture philosophique, portant avec lui une problématique universelle. La fonction axiologique est donc l'aspect de modification structurale d'un système holique. Cette fonction a deux sens, un sens intérieur et un sens extérieur, associés. La psychosociologie platonicienne, dans son étude des types politiques, est, pensons-nous, le premier texte philosophique qui met en rapport les modifications internes et les modifications externes de structure, celles du citoyen et celles du régime civique. Une axiologie purement interne ou externe risquerait d'être illusoire. Bergson a eu tort de ne pas chercher dans l'actiontologie une relation plus profonde entre les deux sources de la morale. La notion d'individu peut être considérée de la même manière. En effet, l'individu est l'ensemble holique comportant un certain nombre de fonctions internes et externes. Il y a plusieurs niveaux possibles d'individualité. Cependant, il faut déterminer à partir de quel moment on peut parler d'individualité. Or, le critère de l'individualité, non la définition, est le caractère holique des fonctions qui le constituent. Un milieu homogène n'est pas un individu. Un cristal n'est un individu que par la manière dont il se constitue, non par la manière dont il subsiste, car il peut être brisé en gardant ses propriétés élémentaires. Toutefois, il ne garde que ses propriétés spécifiques, souffre, etc., et parce qu'il est une société. La maille cristalline ne peut être brisée sans destruction des qualités cristallines. Le cristal est l'individu physico-chimique et il est fort important de noter qu'il est un individu à la fois physique et chimique. Il n'y a en physique et en chimie que des espèces. L'individu exige la physico-chimie, parce qu'il exige la compatibilité de plusieurs fonctions. Nous comprenons ainsi pourquoi on a cherché à découvrir l'individualité physico-chimique dans l'atome. C'est que la division brise ces conditions de compatibilité, Lucrèce. Au contraire, au niveau du composé à nombre indéfini de molécules, il y a compatibilité floue, évasive des agrégats de substances les uns avec les autres. Quand le cristal macroscopique se constitue autour du cristal élémentaire, du germe cristallin, cet élément fait de l'ordre avec du désordre. Il s'agrège des couches successives de molécules oritées, et il grandit de façon quantique,
il n'a pas une demi-couche de molécules. Le cristal a un nombre déterminé, un nombre entier de couches de molécules, ce point serait tout au moins à élucider. Toutefois, le cristal ne change pas de structure au fur et à mesure qu'il grandit. Le cristal conserve sa structure et augmente son domaine en conservant le même principe topologique. Son grossissement est trophique plutôt que quantique, cyclique plutôt que discontinu. Après une couche vient une autre couche, sans qu'il y ait de discontinuité dans le passage d'une couche à une autre. Il n'y a pas de nouveauté structurale. Cependant, en un certain sens, nous voyons que parfois le cristal se met à pousser un cristal nouveau dans un sens. Et il y a eu au moins quelque chose de quantique. Le passage de l'état amorphe à l'état du germe cristallin. C'est là qu'est la source de l'individualité du cristal. Mais cette société sans frottement qu'est le cristal macroscopique ne fait que traduire à l'échelle macroscopique une structure microscopique. Le cristal macroscopique est un cas particulier de société, dans laquelle la structure de l'ensemble reproduit avec exactitude la structure de l'élément, société analogique, c'est le cas de la société platonicienne. Les sociétés artificielles comme les sociétés monastiques, les phalanstères, sont de cette espèce. D'autre part, nous arrivons à l'individualité du vivant quand nous avons un être possédant la capacité de changer de structure de manière à se conserver, à triompher d'une problématique. Le cristal n'a qu'une structure déterminée. Ce qu'il y a d'individuel en lui, c'est l'existence d'une structure. Mais l'individu vivant est un être polycristallisable, capable de modifier en cours d'existence sa structure interne, de se convertir en lui-même un certain nombre de fois. C'est pourquoi le cristal est individu en tant qu'il grandit. Il maintient sa structure alors qu'il pourrait devenir amorphe si un déterminisme physique ou un déterminisme chimique entrait seul en jeu. C'est la compatibilité entre deux déterminismes, la cohérence de deux déterminismes qui a fait ce caractère. Dans l'être vivant, la compatibilité étant moins simple que la compatibilité de deux déterminismes, l'un physique et l'autre chimique, la faculté de changer de structure pour résoudre les problèmes, un problème est une incompatibilité, se traduit par l'association, la différenciation, l'évolution continue ou quantique. La conscience elle-même, avec la pensée, est une faculté de changer de structure. Il y a des opérations qui deviennent des structures. L'individu est l'être qui est capable, à l'intérieur d'une structure donnée, d'accomplir des opérations qui lui permettent de changer de structure, grâce au principe d'équivalence opération-structure. La psychanalyse est peut-être la discipline qui est allée le plus loin dans cette voie car elle a cherché à modifier la structure psychique d'un être grâce à une opération, la prise de conscience. Or, il existe une individualité des êtres séparés. Chaque être manifeste particulièrement son individualité quand il change de structure, dans les crises discontinues de passage de la puérilité à l'enfance, de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à la maturité. Tel est donc le sens de cette modification opération-structure. L'individu est l'être capable de transformer une opération en structure. Cela peut se faire de deux manières opposées. De façon continue, par le dressage, l'apprentissage, l'acquisition d'habitudes. Le caractère cyclique et itératif s'applique ici à une continuité dans l'acquisition, à une maturation des caractères structuraux qui a un sens et une valeur trophique, de façon discontinue, par les conversions quantiques successives. Il n'est pas facile de dire si le premier genre de mutation de l'opération en structure caractérise une forme d'individualité inférieure à celle où l'on rencontre la deuxième. Cependant, nous voyons que la dose de vie est peut-être toujours la même à tous les niveaux, chez les animaux simples comme chez nous. Seulement, l'acquisition d'habitudes, qui ne nécessite pas un changement profond de structure, est infiniment plus courante, et, semble-t-il, toujours possible même dans les formes les moins élaborées et complexes d'organisation. Toutefois, ici aussi il y a des réactions quantiques qui ne sont pas dues à l'acquisition d'une habitude. Migration, suicide collectif.
Seulement ces changements de structure, peu durables, sont obtenus par le remplacement d'une conduite individuelle par une conduite grégaire. C'est là qu'est la liberté animale. Le jeu entre la vie individuelle et la vie spécifique, réglée par l'instinct. Il y a, au-dessous de la vie animale spécifique, une vie dans laquelle la relation entre les êtres ne peut apparaître comme un changement de structure toujours possible et résolvant certains problèmes, loups affamés se mettant en bande pour attaquer, c'est une pulsion de l'individu qui change sa structure. Nous avons donc au degré le plus inférieur les animaux qui restent toujours individualisés, et qui ne peuvent pas passer à un niveau spécifique d'existence collective grâce à des pulsions individuelles. Au degré intermédiaire les animaux qui sont individualisés aussi bien ou mieux que les précédents, et qui peuvent avoir des conduites collectives, par exemple insectes, ces conduites étant parfois permanentes ou presque permanentes au cours de la vie d'un individu. Ces animaux ne peuvent changer de structure en eux-mêmes, mais ils peuvent, pris à plusieurs, changer leur organisme social. Ici chaque individu peut, sinon modifier sa structure interne, tout au moins modifier sa relation à d'autres êtres de son espèce. Le changement de structure se fait au niveau du groupe, mais l'opération, sous la forme du coup d'aiguillon de l'instinct, se fait au niveau de la vie individuelle. L'instinct est ce qui permet une modification de la structure topologique. L'instinct est quantique, il est brusque, comme l'indique son étymologie, et il pousse à un changement de structure de l'être dans sa relation à la société. Par ailleurs, la tendance, dont la forme la plus élémentaire est le tropisme, existe dans les formes animales des individus qui restent individus. Les tendances sont continues, elles peuvent être des tendances grégaires mais elles sont continues. Les instincts sont au contraire tout à fait quantiques. René réclame les orages, instincts migrateurs. Les tendances sexuelles sont des tendances instincts car elles sont toujours dans la vie de l'individu mais se manifestent assez quantiquement à un moment déterminé. La tendance est principe d'habitude continue et de réflexe conditionné. L'instinct est principe de changement de structure dans l'espèce. Il modifie donc en partie l'individu, car il fait apparaître des tendances nouvelles brusquement surgies et qui peuvent être en conflit avec les tendances de l'individu. Enfin, au niveau supérieur, l'individu peut changer sa structure grâce à la pensée, à la réflexion, sans le recours à ce métaxie entre dans l'intervalle qu'est la société. La pensée est donc équivalente au recours d'un individu à la société. Elle augmente la résonance interne. Une invention modificatrice de structure joue le même rôle que le recours à la société des semblables. On peut donc considérer que l'invention, ou le recours à la réflexion agit comme une division de l'individu en sous-individus. L'individu qui pense devient société, et résume en lui une structure de société et une structure d'individu. Il est plusieurs, polyfonctionnel, il série les existences. Toute conversion est un dédoublement, détriplement d'un individu suivi d'une nouvelle synthèse qui doit, elle, posséder des éléments solides de compatibilité. Cette recherche de compatibilité n'est possible que grâce à un élargissement. Quant aux végétaux, ils n'ont, semble-t-il, que des tendances. Ils sont moins individualisés que les animaux. Leurs changements sont surtout dans la génération, pour les animaux aussi. Une certaine relation sociale est celle qui va au renouvellement des êtres, une famille est cristallisée sans artifice. Par ailleurs, les végétaux sont des êtres à fort niveau de résonance interne, et à tendance très marquée, doués d'adaptation mais plus liés à leur milieu que les animaux. Ils sont situés par rapport à leur milieu. Enfin, cette situation fait qu'ils sont en société avec leur milieu, ne pouvant se déplacer par rapport à lui et donc le saisir dans son universalité. Cette relation sociale avec le milieu donne une très forte homéostasie aux végétaux mais les prive par ailleurs d'une possibilité importante de relations sociales ou même de modification de leur structure. Ces modifications de structure sont des adaptations au milieu. Adaptation à la sécheresse, à l'humidité, à la faible lumière, à la chaleur, mimétisme varié. Les zoophytes, vivant fixés comme des plantes,
mais capables de changer de lieu de fixation lorsque les conditions sont mauvaises, sont un peu du même ordre. Ce sont des animaux vivant temporairement et successivement comme des plantes, mais capables de révoquer leur situation phytique pour aller en chercher une autre, également phytique, dans un milieu autrement disposé. On passe ainsi de façon quantique, par des êtres quantiquement animaux, du règne phytique au règne animal. 2. Courant et notions. Humanisme culturel, humanisme négatif, humanisme nouveau. 1953. Résumé d'une conférence faite à l'adresse des jeunes bodés, au congrès de Tours-Poitiers, sur Rabelais et le platonisme en septembre 1953. Les actes en ont été publiés par l'association Guillaume Bodé aux Belles Lettres en 1954. Homo sum, humani nihilum alienum poto. Point. Telle est l'attitude d'humanisme définie par le vieillard généreux que Terence met en scène. Parler d'humanisme à des jeunes gens est peut-être vouloir concilier des inconciliables. Le chauvinisme de l'adolescent, l'impétuosité de son engagement parfois irréfléchi, ce besoin d'action, cette ardeur brûlante des désirs font de lui plutôt une force qui agit qu'un être qui pense. Sa pensée est vie ou plutôt exigence de vie. Et pourtant il n'y a pas d'humanisme sans une certaine maturité historique et individuelle. L'histoire des peuples comme la biographie des hommes montre que l'humanisme n'est pas primitif, et qu'il n'apparaît que lorsque l'être a su trouver son équilibre, sa mesure, comme état d'entéléchie défini par le plein accomplissement du métrion, juste mesure. Mais il n'y a pas non plus d'humanisme sans une certaine chaleur affective, sans une sorte d'enthousiasme et de montée de l'être. Le véritable humanisme sera donc un mixte de maturité et de jeunesse, si l'on définit par maturité le sens de la mesure interne et par jeunesse le sens de l'enthousiasme. Cette première formule resterait abstraite si elle ne permettait de définir ce qu'on pourrait nommer la ligne de conduite de l'humanisme. Il est la pensée qui de toutes est la plus compréhensive et la plus tolérante. Il est le désir de racheter l'héritage humain que le temps ensevelirait, et de surmonter le fossé que l'espace introduit entre les cités et les nations. Il aime le passé et il aime le voyage, non pour s'ensevelir dans la froideur de siècles révolus ou se dépayser dans l'exotisme étranger, mais parce que le passé a la force de revivre et que l'étranger est du familier méconnu. L'homme de jadis et l'homme d'ailleurs n'est pas semblable au moi mais il est le même que le moi. Il est homme aussi bien que le moi et autant que le moi. Il est trop facile encore de se reposer sur l'idée d'une nature humaine permanente et universelle sous les accidents historiques et les particularités locales. C'est parce qu'il n'y a pas de nature humaine une fois définissable que tout événement et toute singularité font partie de l'humanité. Passer de l'égoïsme naïf, où chacun prend ses usages et ses convictions pour le type pur de l'humanité achevée, à la sagesse universelle et généreuse par laquelle l'humanité est pensée comme une totalité dynamique qui se déploie dans le temps et dans l'espace, cultiver en soi ce sens de la participation à la totalité humaine, c'est être homme. Être humaniste, c'est vouloir être homme, et c'est comprendre que pour être homme, il faut penser l'humanité spécio-temporelle. Alors se découvre la valeur de la culture et la nécessité de la jeunesse jointe au rôle de la maturité. Car la culture est le seul moyen que nous ayons de participer à la vie des temps révolus et des sociétés étrangères de manière à les rendre moins révolues et moins étrangères. C'est la culture qui porte l'homme au-delà du hic et nunc. La jeunesse anime cette culture de l'enthousiasme pour la découverte, de la joie initiatique de rencontrer des frères ignorés. Et la maturité donne une structure à ce monde découvert, l'organise et la bâtit comme un réseau de forces en équilibre. Elle constitue et institue cette humanité. L'homme est mûr lorsqu'il est comme Ulysse revenu d'un long voyage semé d'épreuves, et qu'il a vu les cités des hommes. Sans culture, la jeunesse ne serait qu'une forme de chauvinisme, et la maturité une source de cosmopolitisme sceptique et désabusé. L'humanisme est donc le cheminement par le long détour. Il exige courage,
désintéressement et volonté de travailler à bien penser. Il n'est donc pas une opinion parmi des opinions. Il est au-dessus du dogmatisme des opinions. Son ennemi est l'obscurantisme volontaire, ou le despotisme qui fait de l'homme un moyen. C'est pourquoi on ne doit pas, à notre avis, rejeter comme ignobles certaines pensées modernes qui luttent contre toutes les forces tendant à aliéner l'homme, à le priver de son héritage, à le faire esclave des mythes. L'existentialisme est la seule pensée moderne qui soit à la mesure de forces de mystification telles que le pragmatisme, le communisme, le national-socialisme. Ces trois forces refusent à l'homme le droit d'emprunter, ten Macran Odon, le long détour, c'est-à-dire de vivre de façon plénière le problème du rapport au monde et le problème du rapport à l'autre. Elles ramènent, avec le pragmatisme, le sens de la vérité dans le rapport objectif à la valeur sociale d'intégration communautaire. Elles réduisent, avec le communisme et le national-socialisme, le problème du rapport à l'autre à celui de l'application technique au monde ou de l'intégration de l'individu au groupe racial spécifique. L'existentialisme refuse ces voies d'aliénation où les foules se précipitent pour trouver la facilité et l'assoupissement de l'inquiétude. L'existentialisme a le courage de dire l'existence absurde parce qu'il refuse cette ontologie facile des grands mythes collectifs qui donnent à la légère un sens à l'homme, sens inauthentique qui masque le sens authentique, à découvrir dans la seule liberté. L'homme a tous les droits sauf celui de se défaire de son droit à être libre. Il faut une aile combattante de l'humanisme. Ce que fait J.P. Sartre aujourd'hui, Xénophane de Colophon l'a fait jadis en critiquant les images des dieux. Si les bœufs et les chevaux savaient peindre, ils peindraient des images des dieux similaires à des bœufs et des chevaux. L'existentialisme est bien un humanisme, mais il est un humanisme négatif. L'humanisme culturel doit le considérer comme un allié. On ne peut souhaiter que les deux branches de l'humanisme soient réduites à l'unité. Celle qui construit une culture par l'étude du passé ou des civilisations étrangères, et celle qui lutte contre les forces d'aveuglement par la violence de la critique philosophique. Mais il serait regrettable qu'elles se méconnaissent au point de se nuire mutuellement. Et cela nous paraît être la mission particulière des jeunes dans l'association Guillaume Baudet, de faire exister un terrain commun entre l'humanisme constructif et l'humanisme négatif. On ne saurait oublier que les humanistes de la Renaissance n'ont pas seulement pour idéal d'introniser la culture, mais aussi de repousser les forces d'obscurité. Or cette coïncidence entre les deux voies de l'humanisme est peut-être possible sur un terrain nouveau, que les hommes de la Renaissance ont entrevu, celui de l'activité humaine comme mise en œuvre du monde, comme science et comme technique. Il y a là un héritage humain riche de sens implicites que la réflexion peut expliciter. La solidarité des siècles successifs, l'accord des civilisations se livre dans l'universalité réelle de l'existence technique. Source de pensée et instrument d'action, moyen pour l'homme de se connaître dans ses œuvres et de se poser au-delà de toute œuvre possible, la réflexion sur les techniques préside à l'éclosion des grands systèmes intellectuels. Elle est au niveau de l'humanité ce qu'est pour l'individu la connaissance de soi. Peut-être l'humanisme pourrait-il prendre une portée nouvelle s'il devenait cette réflexion active de l'humanité sur elle-même, selon Huguenotti Sauton, connais-toi toi-même, dépassant l'individu pour s'appliquer aux plus vastes communautés. Si cette voie ouverte sur l'avenir et encore non frayée est bien celle où pourraient se manifester parallèlement les deux inspirations que nous voulons distinguer, il ne serait pas déraisonnable que l'on confiât aux êtres pour lesquels la vraie vie n'a pas encore commencé le soin de faire les premiers pas. Voyage aux États-Unis. Extrait sur le pragmatisme, 1952. Ces notes personnelles, non destinées à la publication, résultent d'un voyage que Gilbert Simondon a effectué, du 22 juillet au 30 août 1952, pour un stage à l'Université de Minneapolis, Minnesota, American Sociology, Experimental Psychology and Psychological Research on Small Groups. Ce stage a lieu en plein macartisme, au moment du procès Rosenberg. Les travaux sur l'individuation,
commencés au printemps 1952, se poursuivent tout au long de ce séjour. L'enthousiasme du voyageur est aussi dépourvu de valeur que l'hostilité systématique de l'immigrant temporaire. Or, le visiteur d'un pays étranger, particulièrement le Français en stage aux États-Unis d'Amérique, est voyageur et immigrant. Le voyageur est un homme plein de lui-même, qui arrive en conquérant et conserve sa nationalité, et ne doit rien au pays visité. L'immigrant, homme pauvre, renie sa nationalité et veut se faire adopter. Mais en lui-même il regrette sa patrie, et sa nostalgie se mue en critique. N'étant pas allé à titre individuel aux États-Unis, je ne m'étonne pas de trouver en moi cette ambivalence de sentiments et cette dualité d'attitude de l'homme qui reçoit un bienfait collectif. J'essaierai pourtant de caractériser sinon avec objectivité, du moins avec calme, les impressions ressenties et les rencontres méditées. Le dialogue entre un Français et un Américain est rendu difficile par une profonde différence de régime interhumain. L'excellence d'un homme, en France, est en général fondée sur des qualités individuelles. Ses actions éminentes sont solitaires et tendent à l'héroïsme, c'est-à-dire au triomphe dans l'isolement. Notre plus grande qualité est l'orgueil. L'excellence d'un homme aux États-Unis est fondée sur des caractères sociaux qui établissent et affermissent la relation. D'où la valeur des actions non éminentes, et l'intérêt porté à la continuité de l'existence, à la statistique des gestes, des goûts, des attitudes. La plus grande qualité américaine est la stabilité affective. Elle est la grande norme morale et politique de cette immense population. L'orgueil semble être réservé à la nation, l'individu ayant seulement pour bien propre une vanité de bon aloi. Au contraire, nous préférons laisser le sentiment de vanité à la nation française, alors que chaque Français a en lui un solide fond d'orgueil. De là vient qu'en France chaque individu se considère et est considéré comme supérieur à la collectivité, c'est la grande leçon de l'affaire Dreyfus. Au contraire, rien n'étonne aux États-Unis comme cette extrême force de la société, cette cohésion sociale sans défaillance qui fait de l'opinion publique une force incoercible, créatrice de mythes et de conduites collectives qu'aucune conscience individuelle ne peut limiter. Quand l'homme moyen d'une immense nation veut quelque chose, c'est une nature en marche qui agit, la pensée n'est plus qu'un épiphénomène. Le pragmatisme, tout comme la psychologie sans conscience, ne sont pas des postulats scientifiques. Ils sont la traduction, sur le plan de l'axiomatique logique, de la situation faite à la conscience réflexive dans une société démocratique. L'empirisme logique des Américains exprime la limitation de la conscience créatrice par l'être naturel qu'est la communauté sociale. Se comprend pour une prudence de l'entendement est plutôt une inhibition venue de l'instinct communautaire. Le morcellement de l'intelligence est une condition nécessaire de la stabilité affective de l'individu, base de la cohésion sociale. D'où le solide dédain pour la philosophie réflexive. La métaphysique est remplacée par la théologie, ou par l'histoire des croyances morales. Tout est matière de fait. J'ai rencontré de bons psychologues, d'excellents sociologues, des logiciens, mais point de métaphysiciens. Philosophie signifie aux États-Unis idée générale. Le développement intellectuel est dominé par un scientisme pragmatiste qui instaure et maintient le primat de la communauté. Confondre la démocratie et l'individualisme est une erreur dont celui qui a vécu aux États-Unis est à jamais préservé. La démocratie, régime de haute densité sociale, régime d'opinion, donne à l'individu un bon niveau de vie et une civilisation courante soutenue, mais elle surveille avec grande sévérité l'individu, et, au moindre signe de dissidence et d'incapacité pour la vie communautaire, le marque au fer rouge, le châtie, l'élimine. Il semble qu'il y ait un véritable instinct de chasse à l'antisocial. Celui qui est noté d'infamie sera éliminé de toute fonction. La société se ferme à l'antisocial, et comme aux États-Unis tout est société, cette fermeture équivaut à une condamnation. On est peu charitable pour l'individu. Les psychologues sont les gardiens de la société.
Ils savent dépister l'instabilité ou les altérations du caractère. Ils ont le pouvoir d'excommunier l'individu. Le test est un rite social, ambivalent comme toute initiation, épreuve d'introduction mais aussi examen destiné à dépister les impurs. En dehors de toute religion, les communautés américaines ont créé le rituel de la société moderne et ont institué de nouveaux prêtres. Cela explique que la psychologie américaine soit en fait une psychosociologie, et que le psychologue détienne un tel pouvoir magique. La psychiatrie est au-delà même de la médecine et de la psychologie, plus difficile et plus noble. Les moyens d'évasion sont, par ordre de dignité décroissante, la religion et les ligues, le sport, la voiture, le cinéma et l'alcool. Ainsi, en Amérique, ce sont les communautés qui pensent, et les individus qui agissent. En France, ce sont les individus qui pensent et qui agissent parfois. Et la fonction des communautés semble être de ne pas penser et de ne pas agir. Notre pays meurt de cette déficience communautaire, si grave qu'elle ronge les individus eux-mêmes. Au lieu de rencontrer dans une appartenance communautaire une incitation à exister, on y trouve un frein et une source de désespoir. L'individualisme, même anarchiste, du français est une réaction saine mais incompréhensible pour un Américain. L'individu sent qu'il y a en lui plus de vie et de valeur que dans une communauté déchue. Et il se sent supérieur à la communauté, parce que la communauté démonétise et avilit les valeurs qu'il connaît et conserve. L'individualisme français n'est pas un égoïsme, mais une expression du désir de conserver le sacré. La transcendance est interne. Antigone. Y a-t-il là deux tempéraments irréductibles? En fait, il y a surtout deux régimes humains, plutôt que des tempéraments différents. Il est vrai que la communauté américaine a une plus haute quantité de formes que chaque individu américain. Mais il est vrai aussi que la communauté française a une moins grande quantité de formes que l'individu français. Il est presque impossible de comparer un régime humain de continuité, comme celui des États-Unis, avec un régime humain d'impulsion, comme celui de la France. La cohésion interhumaine paraît moins grande en France. Elle est nulle ou totale, en fait, et se manifeste dans l'instant. Chaque Français est un admirable inventeur. Ses qualités ne sont pas celles du négoce. Il faut au monde des êtres qui soient des inventeurs, et d'autres qui mettent les inventions en valeur. Mais l'inventeur doit se faire respecter quand on le méprise parce qu'il est pauvre. Pour cela, il faut qu'il invente à nouveau. Il faut éviter que les Français aillent en groupe aux États-Unis. Leurs hôtes risqueraient de les mal juger, parce qu'ils les jugeraient sur la cohésion et le rayonnement de leur groupe. Le progrès, rythme et modalité. Ce texte est la transcription d'un cours enregistré de Gilbert Simondon, donné à l'Université de Poitiers à la fin des années 1950. Il succède à une première séance consacrée à l'histoire des idées sur le progrès. La deuxième partie de cet exposé est consacrée à l'étude des rythmes et modalités du progrès. C'est en effet un problème qui peut se poser, à la suite d'un examen de l'histoire des idées, que de savoir comment le progrès se déploie, lorsqu'il se déploie. La première opposition qui pourrait être définie, c'est celle du continu et du discontinu. Le progrès est-il un mouvement continu ou au contraire un processus discontinu? S'il est un processus discontinu, il existe des crises, c'est-à-dire des moments fondamentaux dans le développement. Si, au contraire, il s'agit d'un processus continu, d'une marche sans heurts, il n'y a pas de crise. Ici le problème peut s'élargir en investigation historique, mais il peut aussi être étudié dans le domaine du développement de l'enfant, c'est-à-dire dans le domaine de l'ontogénèse et non pas seulement dans le domaine de la sociogénèse, dans le domaine du développement des groupes. Pour le développement de l'enfant, en effet, on a remarqué que généralement, le développement, la croissance, ne doivent pas être traités comme le déroulement d'un processus continu, mais bien plutôt comme une transformation qui oppose deux aspects. Premièrement, une adaptation croissante entre deux crises, adaptation au monde extérieur et adaptation à soi-même, puis, arrivée d'une crise,
qui se manifeste par un processus de dédifférenciation des adaptations, par un processus, donc, qui extérieurement ressemble à une désadaptation par rapport au monde, suivi d'une réorganisation. Jessel et Carmichael ont étudié particulièrement le développement de l'enfant. Relativement à des processus comme, par exemple, la progression à plat ventre, de 0 à 1 an, le déplacement, la marche, ou les prodromes de la marche de 0 à 1 an, reptation, marche à 4 pattes, marche debout. Jessel et Carmichael croient pouvoir affirmer ceci. C'est qu'il existe 3 cycles qui précèdent la marche. Chacun de ces cycles constitue une adaptation au monde, sous forme du développement d'un système de progression correspondant à un certain état du système nerveux et du système locomoteur de l'enfant. À 3 mois, un enfant est capable de ramper, et de ramper bien, c'est-à-dire, en utilisant une certaine économie de mouvement, avec une certaine grâce, avec une bonne adaptation aux obstacles, une bonne utilisation des repères perceptifs. L'enfant de 3 mois est capable de ramper sans se fatiguer, et avec une très bonne utilisation de tout ce que le monde met à sa disposition. Cela marque un sommet dans l'adaptation des processus de progression par rapport à un certain état du développement neurophysiologique de l'enfant. On peut dire, par conséquent, que le premier cycle est un cycle du triomphe de l'adaptation par reptation. L'adaptation locomotrice au monde, l'adaptation sensorimotrice et locomotrice au monde est ici faite sous le signe de la reptation. Après cela intervient une dédifférenciation, c'est-à-dire une espèce de brouillage des schèmes moteurs et des schèmes perceptifs, proprioceptifs et extéroceptifs, qui permettent la reptation. L'enfant ne sait plus ramper, il rampe mal. Il essaie d'autres systèmes. Par exemple, au lieu de ramper, ce qui exige qu'il soit en contact avec le sol par toute la surface du thorax, du ventre et des jambes étendues, il ramène ses jambes vers lui, il replie les jambes, et il essaie de se tenir sur les genoux, et aussi en extension sur les bras. Mais il essaie encore de ramper, à travers cela, c'est-à-dire qu'il y a des schèmes de mouvement qui appartiennent au stade antérieur qui se mélangent avec des attitudes et avec des types de tonicité, avec donc des schèmes de mouvement ou des ébauches de schèmes de mouvement, qui ne peuvent pas s'intégrer en lui. On pourrait dire qu'il y a ici sursaturation des schèmes de la marche, des schèmes de la progression, du déplacement. L'enfant qui sait parfaitement ramper et qui continue à développer son système nerveux et son système musculaire, au bout d'un certain temps, ne se contente plus de la reptation. Il y a la reptation et il y a quelque chose de plus, qui contredit la reptation, qui la disloque, qui la désorganise. Si bien qu'on a, en regardant de l'extérieur, l'analogue d'une désadaptation. On pourrait dire que l'enfant régresse. Après avoir progressé pendant les 3 premiers mois jusqu'à l'excellente reptation, jusqu'à un triomphe de la reptation, à une perfection de la reptation, l'enfant se met à régresser. Il dédifférencie les processus de reptation, les désorganise, les disloque, comme si des mouvements jadis bien coordonnés entre eux étaient maintenant mal coordonnés, luttant les uns avec les autres, s'opposant, se contredisant, en même temps qu'ils sont traversés d'éléments étrangers. C'est ce qu'on pourrait appeler la phase de sursaturation du système locomoteur. Après cette sursaturation, après cette dédifférenciation de l'adaptation au monde, qui est une crise, la crise existant entre le premier et le deuxième cycle de reptation, apparaît le deuxième cycle de reptation, qui est la marche à 4 pattes. La marche à 4 pattes est en elle-même un système locomoteur valide, stable et bien constitué. Au bout de 2 ou 3 mois, l'enfant sait marcher à 4 pattes, et bien. Il a une bonne adaptation au monde, correspondant à cela. Il a un bon équilibre. Il marche vite, et ne se fatigue pas. Tout ce qui est en rapport avec ce système de déplacement est bien adapté. Et apparaît encore une dédifférenciation, une sursaturation, l'enfant essaie de se mettre debout, en même temps qu'il essaie de ramper, et après cette crise, un nouveau stade, finalement, intervient, la marche debout, la marche bipède debout.
Cette marche bipède debout intervient après 3 cycles d'adaptation suivis chacun d'une désadaptation, d'une dédifférenciation. Par conséquent, il serait tout à fait ridicule de concevoir que l'enfant de 0 à 1 an apprend à marcher par un processus continu qui irait de l'incapacité motrice du nourrisson du premier âge à la capacité motrice de l'enfant qui commence à marcher. Il n'y a pas processus de formation continue. On n'aiderait pas du tout un enfant de 3 mois ou 6 mois en le mettant debout et en pensant qu'on lui apprend à marcher. C'est quelquefois une réaction des jeunes mères primipares, c'est-à-dire qui ont un enfant pour la première fois, que de vouloir mettre leur enfant debout trop tôt. Elles sont scandalisées en le voyant ramper comme un animal préhistorique, comme un saurien antédiluvien, avec une dextérité étonnante. Si on libère un enfant de 3 ou 4 mois sur un chemin où il y a un peu de sable, il laisse une trace ondulée qui rappelle les traces des reptiles de l'ère primitive. C'est très remarquable, ils savent ramper avec une dextérité, une vigueur, qui ressemble à la reptation des reptiles. Et après cela, la marche à 4 pattes scandalise également les jeunes mères qui croient voir, chez elles, un chien passer sous la table et avoir une dextérité très grande à transiter entre 2 armoires. Puis après apparaît alors la station bipède, que les logiciens de l'Antiquité considéraient comme la caractéristique de l'homme, qui est fait pour se dresser vers les cieux, montrant ainsi sa nature spirituelle. Avant de montrer sa nature spirituelle, avant de faire ce beau progrès de l'animal à l'homme, l'enfant passe par des stades intermédiaires, qui sont pourtant un apprentissage de la marche. Ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'ici, le progrès ontogénétique du comportement, le progrès ontogénétique du développement et de la croissance, n'est pas un progrès unilinéaire, rectilinéaire, mais qu'il est bien un progrès, en ce sens que les schèmes de comportement, les attitudes motrices qui ont été utilisées dans la reptation, dans la marche à 4 pattes, se trouvent réintégrés complètement dans la station debout, réintégrés avec des valences diverses, et des fonctions qui ne sont pas les mêmes. Tel schème utilisé dans la reptation sera utilisé, au moment où l'enfant sait marcher debout, pour l'équilibration du corps en station verticale. Les mouvements alternés des bras et des jambes, en principe, ne sont pas strictement nécessaires dans la station debout, ils étaient nécessaires dans la marche à 4 pattes. Mais les mouvements alternés des bras et des jambes aident à l'équilibration en station verticale. Les bras ne sont plus utilisés pour prendre appui, mais ils sont utilisés encore dans les mouvements que l'on fait en marchant pour permettre l'équilibre harmonieux du corps, pour permettre par conséquent une moindre dépense d'énergie. Si on avait les bras collés au corps, on marcherait de façon très raide. On pourrait marcher, mais de façon très raide, de façon beaucoup moins organique qu'en utilisant les bras comme balanciers. Les schèmes élaborés au niveau de la reptation ou de la marche à 4 pattes sont réutilisés plus tard, après avoir été niés, et contredits, et mis de côté pendant un certain temps. Non seulement nous avons ici un progrès par cycle, mais nous avons quelquefois mis en réserve et oubli apparent d'un schème pendant tout un cycle. Pendant tout le cycle de la marche à 4 pattes, les mouvements de reptation sont peu utiles, mais ils se trouvent réutilisés dans la phase finale de station debout, par une espèce d'ondulation du corps de la personne en train de marcher, qui lui permet de garder bien l'équilibre sans osciller à droite et à gauche. Là se trouve, par conséquent, un principe très important, c'est que le progrès effectue des espèces de mise entre parenthèses. Il constitue des ensembles, puis les dédifférencie et les désorganise, met de côté certains éléments de ces ensembles pour les réutiliser plus tard. Un processus d'ontogénèse est donc, dans le comportement, comparable, d'après Jessel et Carmichael, à ce qu'est dans la broderie un point de croix dans lequel l'aiguille revient en arrière, par derrière ce qu'on a déjà brodé, pour constituer une figure complexe. L'ensemble se fait non seulement en avançant toujours, comme quand on coude, comme pour faufiler, où on fait passer l'aiguille très rapidement à travers le tissu. Cela, ce n'est pas le progrès, c'est une espèce de course, le progrès construit, c'est-à-dire qu'il va,
puis il revient et même il laisse de côté pour continuer par après. Il vient raccrocher après, atteler de nouveau par derrière, en quelque façon. C'est donc là un processus complexe, qui construit des cycles, qui passe par des cycles successifs, et qui effectue des mises entre parenthèses. Il n'est ni unilinéaire et rectilinéaire, ni non plus monolithique. Et les crises entre deux cycles marquent les dédifférenciations, suivies de nouveaux groupements, qui permettent justement à cette démarche ontogénétique de n'être pas monolithique. D'ailleurs, on pourrait remarquer que dans beaucoup de cas, et en particulier dans le travail, il est impossible de progresser de façon monolithique. Vous ne pouvez pas lire tous les livres à la fois, ni même peut-être un livre, du début jusqu'à la fin, uniquement selon un processus cursif. Cela consisterait à faire l'équivalent du faufilage, dans la couture, dans la broderie. Si vous lisez un livre du début jusqu'à la fin sans jamais revenir, vous faufilez le livre, c'est-à-dire qu'il n'en restera pas grand-chose, vous n'aurez pas saisi la construction du livre, et vous n'aurez pas construit en vous un schéma intellectuel. Il est nécessaire, très souvent, de revenir sur certains passages qui constituent des points clés, et même, de critiquer certains passages au moyen d'autres, c'est-à-dire, de distribuer le livre en cycles, et d'accepter des crises au cours du processus de lecture. S'il est vraiment un processus constructif pour vous, le processus de lecture est un processus procédant par cycle, comportant des dédifférenciations, au cours desquelles vous vous dites « Mais je ne comprends plus rien à ce livre, c'est bizarre, cela se contredit d'un point à l'autre. » Il y a analogie. Tout processus constructif est un processus qui n'est pas uniquement le fait de courir devant, mais qui est aussi le fait de revenir, de construire et d'atteler, de tisser. La métaphore du point de croix opposé au faufilage est extrêmement intéressante à cet égard. C'est vrai au niveau ontogénétique, et c'est probablement vrai aussi au niveau sociogénétique, c'est-à-dire au niveau des groupes. Les processus de progrès dans les genèses de groupes ne sont pas unilinéaires ni monolithiques. Ils marquent des crises. Voyez Rome ancienne, elle a été au début sous l'influence des grands, puis il y eut une royauté, et il y eut ensuite une république. Il y a 3 étapes dans le devenir de cette cité, qui ne sont pas un progrès continu, mais qui marquent des dédifférenciations et des réadaptations. Généralement, les changements de régime dans une communauté saine correspondent à des réorganisations de l'ensemble fonctionnel, ou à des dégradations, bien évidemment, car il peut y avoir aussi, lorsqu'un individu, ou lorsqu'une communauté entre dans la voie de la dégradation, des étapes de cette dégradation. Et ce serait une vue naïve que de croire que les étapes de la dégradation sont seulement des chutes de plus en plus bas, comme d'un objet qui tomberait d'un palier à un autre, d'un escalier à un escalier plus bas. Les étapes que l'on peut remarquer dans la dégradation d'un être qui vieillit ou d'un pays qui perd sa force, généralement ce pays vieillit, ce sont des étapes qui sont dues à des crises successives grâce auxquelles il y a des réorganisations sur des bases plus faibles, un peu comme si l'enfant, qui au début était capable de marcher debout, perdait peu à peu, non pas la capacité de marcher debout, mais la qualité d'excellence de son système nerveux et de ses muscles qui lui permettent de se tenir debout. Il serait obligé de retrouver quelque chose comme la marche à 4 pattes, et plus loin encore, la reptation. Il y a donc un aspect positif dans les crises de dégradation, ce ne sont pas elles qui entraînent la dégradation, simplement elles la sanctionnent et la manifestent, car elles montrent qu'il y a une nécessité, pour ces êtres vivants, à se réorganiser sur une base plus modeste à cause des destructions préalables. Comme, par exemple, une grande basilique ayant été détruite, on est obligé, lorsqu'on reconstruit, plusieurs siècles plus tard, de faire seulement une petite chapelle, parce que les changements sociaux ou la vivacité de la foi sont tels qu'on ne peut plus envisager de reconstruire la grande basilique sur le plan ancien, comme par exemple Saint-Martin de Tours, qui tenait ce qui est aujourd'hui tout un quartier, et qui a été reconstruit au siècle dernier sous la forme d'une assez modeste église. Ici, vous avez un processus de réorganisation qui refait un ensemble fonctionnel moins beau et moins complet que le précédent,
mais qui est pourtant un ensemble, et qui a une valeur de totalité organique. Ainsi dans la dégradation des cités, dans la dégradation des villes, des populations et des individus, nous voyons, au moment où ils se dégradent, des crises de réorganisation, des crises de vieillissement, qui sont tout à fait comparables à des cycles de croissance, mais en sens inverse. Et si ces crises ne sont pas possibles, la dégradation s'accentue beaucoup. Elle aboutit, alors, à une désorganisation prononcée et lamentable. Les réductions du niveau d'activité doivent être considérées de cette façon. Peut-être même la maladie mentale, avec les types d'organisation qu'elle comporte, constituant une régression, sont à envisager sous l'aspect positif de ces combinaisons fonctionnelles permettant de vivre encore. C'est là quelque chose qui existe et qu'il faut comprendre. Si vous avez lu l'histoire de Tacite, vous avez probablement été frappé par ce moment très poignant où l'on voit les envoyés de Rome retrouver les restes des légions de Varus en Germanie. Et on décrit non seulement les restes de ces légions, mais les témoignages du travail qu'elles avaient fait, après la grande défaite qu'elles avaient essuyée, pour essayer de se regrouper et de constituer un camp. Je me rappelle ces termes, Semiroto valo humili fossa, un retranchement à demi ruiné, un fossé peu profond, Tacite, Annales, I. 61. Le camp d'où étaient parties les légions, avant la bataille qui tourna en défaite et en désastre, était un grand camp. Et lorsque les restes des légions y sont revenus, ils n'ont pas pu occuper la totalité de ce camp, qui eût été impossible à défendre, en raison même de l'immensité du périmètre, alors qu'il n'était plus qu'1 sur 5, qu'ils ne pouvaient plus défendre tout ce périmètre. Alors ils se sont retranchés dans un camp beaucoup plus petit, édifié avec un vallum moins haut et avec une palissade à peine esquissée, ils ont réussi à faire un petit retranchement parce qu'ils ont vu moins grand. Il y a là, en somme, une espèce d'acceptation du fait qu'ils étaient moins nombreux, et que, pour se défendre, ils devaient se concentrer et faire un camp retranché beaucoup plus petit. C'est un processus de dégradation, mais de dégradation compensée par une activité organisatrice. On accepte la dégradation, ici une dégradation numérique, et on la compense par quelque chose de positif qui est une nouvelle organisation. Dans le progrès, c'est l'inverse. Dans le progrès progressif, il y a des cycles, il y a des étapes, et il y a des crises, mais d'une crise à l'autre, on fait plus grand, on fait mieux, on intègre, alors que là au contraire, on désintègre. Mais on désintègre avec quelque chose de positif. Dans le cas où il y a ce que j'appelle l'essence même du progrès, l'essence du progrès peut être présente à l'intérieur des processus de dégradation. Il y a quelque chose de commun au progrès et à la dégradation, qui est l'aspect organisé des cycles et le caractère fonctionnel des crises. Une crise de dédifférenciation peut aller d'un état moins organisé à un état plus organisé, moins intégrant à un état plus intégrant, ou bien d'un état plus intégrant à un état moins intégrant, mais elle est fonctionnellement utile pour passer d'une organisation à une autre organisation. Cela signifie que ce qui est essentiel dans le progrès, ce n'est peut-être pas le fait que l'on va en avant. Après tout, un train qui avance progresse-t-il? Non, il est toujours le même train, les mêmes voyageurs, il ne fait aucun progrès au sens constructif du terme, ni un homme qui avance à travers la campagne. Il était à Poitiers, et après il sera à Parthenay ou à Bressuire. Ce n'est pas mieux, pas moins bien, c'est pareil. Il n'y a pas progrès ici, il y a déplacement, si on veut. Il faufile, mais il ne construit pas. Au contraire, dans un progrès, ou dans un regret, c'est-à-dire dans un mouvement en sens inverse, lorsqu'il y a crise, c'est-à-dire lorsqu'il y a dédifférenciation et passage d'une étape à une autre, il y a organisation fonctionnelle de chaque étape. Ce qui est essentiel dans le progrès, c'est son rythme de dédifférenciation suivi de crise et après, d'organisation nouvelle. Mais avec ceci, c'est qu'il y a un vecteur positif lorsque le progrès est un progrès positif, c'est-à-dire qu'il y a un aspect constructif. L'intégration est positive, lorsqu'au contraire il s'agit d'un progrès négatif,
l'intégration est négative, on est obligé de laisser des éléments de côté, comme les légionnaires de Varus survivants qui étaient obligés d'abandonner les 4/5 du camp pour en refaire un plus petit afin d'essayer de se défendre. Voilà ce qu'on pourrait dire sur l'aspect de continuité ou de discontinuité du progrès. Et cela nous permettrait, je crois, d'envisager avec plus de sérénité des doctrines comme celle de Weber, qui s'appelle le rythme du progrès, ou celle de Bergson, la loi de dichotomie et de double frénésie, ou encore le matérialisme dialectique de Karl Marx. Les deux premières théories du progrès, celle de Weber et celle de Bergson, sont des théories dualistes, c'est-à-dire des théories à deux temps. Le progrès est un rythme à deux temps. Pour Bergson par exemple, il y a une loi de dichotomie et de double frénésie dans les civilisations. Après le Moyen Âge qui fut une période de mysticisme et de construction de cathédrales, et de spiritualité, il y eut la Renaissance qui marque un appétit intense de savoir, de jouissance et de conquête de richesses matérielles, en même temps que spirituelles, mais sans ascétisme. Le Moyen Âge était ascétique, il proposait une morale ascétique, alors que la Renaissance a proposé une morale non ascétique. Après cela, le classicisme a de nouveau recherché une certaine purification, un aspect ascétique. Puis le XVIIIe siècle a rapporté cet élan vers les jouissances de toute espèce. C'est le temps des petits soupers. Le XIXe siècle, avec le romantisme, a apporté un certain type d'ascèse, c'est à nouveau le temps de la maigreur et de la consomption pâle. Et probablement la fin du XIXe siècle, car on fait toujours une certaine application des doctrines que l'on écrit, ou que l'on enseigne, la fin du XIXe siècle et le début du XXe étaient probablement une nouvelle époque de jouissance et de débridement. C'était le temps où Gide commençait à écrire, c'était le temps effectivement assez anomique où la civilisation était extrêmement corrompue en France, l'époque 1920 était extrêmement corrompue. Après la guerre il y a eu une espèce de recherche de toute espèce de jouissance. Les appétits concupiscibles étaient certainement très puissants à cette époque, avec un dévergondage sans beaucoup de sélectivité, voyez les publications de l'époque. Là apparaît une idée, chez Bergson, c'est qu'il y a une espèce d'oscillation entre des aspects contraires, dichotomie, c'est-à-dire séparation en deux, et puis double frénésie, c'est-à-dire élan intense dans un sens et dans l'autre. Si nous suivions la loi de Bergson, nous serions revenus au temps de l'ascèse, et c'est probablement vrai. Votre génération, et même peut-être la mienne, serait une génération beaucoup plus ascétique que celles qui les ont précédées. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas une recherche de jouissance, mais ce sont des jouissances beaucoup plus liées à l'effort que celles que recherchait la génération précédente, par exemple le voyage, ou le sport, la recherche scientifique, peuvent être considérées à certains égards comme les débauches de notre civilisation, maintenant, mais cette espèce de jouissance sensorielle et sensuelle des années 1920 à 1930, c'est beaucoup moins recherché maintenant, cela ne fait plus l'objet d'œuvres littéraires. Le gidisme est mort, absolument. Ce sont des formes d'art qui n'existent plus, et cela ne correspond plus à un désir de civilisation. Nous voulons voyager en avion à réaction, maintenant. Voilà ce que nous voulons, et à la rigueur nous risquerions bien notre vie pour prendre une fusée intersidérale. Nous ne sommes plus du tout sébarites. Cela se traduit jusque dans la consommation des denrées. La recherche des denrées de luxe est beaucoup moins accentuée qu'avant. La gastronomie est démodée, la gastronomie donne envie de rire. Maintenant, vous trouvez que ce n'est plus une valeur de civilisation. Finalement, c'est un euphémisme pour dire qu'une personne est un peu forte. L'ancien euphémisme consistait à dire qu'une personne était un peu forte. Maintenant on dit que c'est la taille gastronome, en vêtements. Mais ce n'est plus qu'un euphémisme, ce n'est pas une valeur. Il y a une dégradation de cela. Évidemment, cela indique une plus grande santé, c'est à peu près certain. Il y a dans cette idée de Bergson l'affirmation d'un caractère dichotomique du progrès, mais Bergson ne pensait pas qu'il y avait tellement un progrès au sens d'une marche en avant,
mais un rythme dichotomique. Au fond, en tout, ce serait épicurisme, ascétisme. Épicurisme au sens vulgaire du terme, puis ascétisme. Weber, lui, a appliqué cela surtout au progrès intellectuel, et il a essayé de montrer que dans les mathématiques, il y avait un développement qui était dû à ce qu'on passait d'époques algébriques à des époques géométriques. Dans la doctrine marxiste, nous avons autre chose. Nous avons reconnaissance de l'idée de crise, et même nous avons une utilisation de l'idée de crise qui est suramplifiée. Au point que Marx a été surtout sensible au caractère négatif de ce qui prépare une crise. La négativité est moteur du progrès. Cela, c'est une idée de Hegel. Ici le progrès est un progrès ternaire, c'est-à-dire à 3 temps, selon thèse, antithèse et synthèse. Avec un quelque chose de plus dans le passage de la thèse à l'antithèse, et de l'antithèse à la synthèse. La synthèse réunit en elle le contenu positif de la thèse, et le contenu positif de l'antithèse, c'est-à-dire de ce qui contredisait l'insuffisance et la négativité interne de la thèse. La contradiction en logique, et la négativité en histoire, sont le moteur du progrès. En histoire, c'est la guerre, c'est l'opposition, ou la douleur dans certains cas, qui est moteur du progrès pour Hegel. Marx a repris ce système de rythme ternaire, et il en a fait une théorie du progrès, c'est-à-dire une théorie du mouvement en avant par triade, en accordant la même place que Hegel à la négativité comme moteur du progrès. D'où l'importance, chez Marx, de la notion de révolution, révolution entendue au sens de casse, au sens négativisant du terme. Lutte des classes, opposition, guerre sociale comme nécessaire pour qu'il y ait progrès. Pourquoi cela? Parce que, selon Marx, il y a progrès lorsqu'on passe d'un mode d'exploitation de la nature à un autre. Ainsi, de l'état artisanal de la production, qui est un état morcelé, local, et différencié, individualisé aussi, on passe à la production capitaliste, c'est-à-dire à une production centralisée qui emploie d'énormes machines ou d'énormes ensembles de machines, et qui emploie un travail collectif mais une propriété individuelle. Propriété individuelle de ceux qui possèdent l'entreprise, travail collectif du prolétariat. Mais, par là même, le capitalisme creuse le lit du communisme, c'est-à-dire du type d'État qui serait la synthèse des deux régimes du travail. Pourquoi? Parce que, selon Marx, le capitalisme, par le jeu de la plus-value, augmente de plus en plus la concentration du travail, la concentration de la propriété. Quand la propriété était au niveau artisanal, il ne pouvait être question de la centraliser en la donnant à l'État, quand il y avait une pluralité, une multitude d'artisans possédant chacun leurs quelques outils. Mais quand il y a des ouvriers, les ouvriers ne possèdent plus les machines, les entreprises sont possédées par quelques-uns. Or ces entreprises, achetant à l'ouvrier du travail pur, et conservant une partie du bénéfice dû à la fructification de ce travail, réalisent une plus-value, c'est-à-dire un bénéfice sur le travail. Cette plus-value est employée à des investissements sous forme d'augmentation de l'entreprise, ce qui fait que de plus en plus, les entreprises se concentrent. Or la concentration des entreprises, qui est un processus nécessaire à l'intérieur du capitalisme, fatalement existant, aboutit à la concentration de toute la propriété des instruments de travail entre les mains de quelques personnes. Il est alors très facile à la masse des travailleurs, qui ne possèdent plus leurs instruments de travail, et qui par le jeu de la plus-value, sont réduits à un état voisin de la misère, il est très facile à cette masse de travailleurs de déposséder les quelques propriétaires des entreprises industrielles, à ce moment dans l'état dit socialiste, ou dans l'état dit communiste, la propriété passe aux mains de l'État, c'est-à-dire, dit Marx, des travailleurs associés. On a donc ici un système triadique dialectique, puisqu'au début on a un travail artisanal, c'est-à-dire, propriété des instruments de travail individuels, morcelés, et régime du travail individuel, morcelé, des milliers et des milliers de toutes petites entreprises, puis après on a régime du travail collectif,
on a les ouvriers, mais propriété encore individuelle, et troisième temps, on a régime du travail collectif et propriété des instruments de travail collective. Vous voyez en quoi Marx dit qu'il y a progrès. Il y a progrès parce qu'on passe de l'individuel au collectif dans l'exploitation de la nature. On passe de l'individuel au collectif, mais par le jeu de la négativité, c'est-à-dire par le jeu de l'opposition entre la classe de ceux qui possèdent les instruments de travail et la classe de ceux qui possèdent les bras pour travailler, c'est-à-dire entre le capital et le travail. Le prolétariat, c'est les ouvriers, enfin ceux qui travaillent, en tant qu'ils n'ont pas propriété des instruments de production, et en tant qu'ils subissent la plus-value, le régime de la plus-value. Et ainsi vous voyez que c'est par la lutte des classes conduisant à la révolution qu'il peut y avoir accès à l'état synthétique où la propriété des instruments de travail et le travail sont de nouveau rassemblés, alors que l'étape d'antithèse, c'est l'étape numéro 2, l'étape au cours de laquelle la propriété des instruments de travail n'est plus aux mains de ceux qui travaillent. L'antithèse, c'est la séparation, c'est le régime capitalisme-prolétariat, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté le travail, puis de l'autre côté les instruments de travail. Au début avec l'artisanat, les instruments de travail et le travail sont ensemble. Le corroyeur, le cordonnier, possède ses quelques outils et son propre travail. L'un et l'autre sont ensemble. Travail et propriété des instruments sont ensemble. Puis après, il y a dissociation du travail et de la propriété des instruments de travail. Et puis troisièmement, il y a de nouveau réassociation, réunion, synthèse, mais au niveau de la propriété collective et du travail collectif. C'est en augmentant le caractère de collectivité du travail que le capitalisme prépare la synthèse, dans l'intermédiaire de cette négativité, qui est la lutte des classes. Voilà ce qui est la dynamique interne du système marxiste. C'est, comme vous le voyez, l'affirmation du caractère triadique du progrès, et surtout, l'affirmation du rôle essentiel de la négativité, c'est-à-dire de ce qui est la guerre, l'opposition. C'est un système intellectuel qui a une importance extrêmement grande, mais qui évidemment a des limites, et qui a des limites principalement en ce qu'il ne considère pas beaucoup ce qu'on pourrait appeler le capital intellectuel, c'est-à-dire la capacité d'invention. Au fond, ce qui manque, dans le marxisme, c'est une théorie constructive de la crise. Il semble que ce qui est considéré comme moteur du progrès dans le marxisme, à savoir la négativité, ne puisse absolument pas être retenu comme tel. Je ne crois pas qu'on puisse dire ni que le progrès est uniquement par rythme à 2 temps, ni qu'il est à un rythme à 3 temps. La question de rythme n'a pas beaucoup d'importance, mais ce qui est à critiquer dans le marxisme, ce n'est pas tellement la question des triades, qui d'ailleurs vient de Hegel ou d'ailleurs la notion de triade et la notion de dialectique est beaucoup plus ancienne que le marxisme et même que Hegel, on la trouve chez Platon, on la trouve chez les anciens. Ce qui est à critiquer, c'est la négativité, c'est le rôle moteur de la négativité, car en fait, quand on examine les processus de progrès ontogénétique dans les organismes, on ne trouve pas un pareil jeu de la négativité, un pareil jeu moteur de la négativité. J'ai tenu toutefois à vous indiquer ce qu'est le marxisme dans son essence comme dialectique historique, pour que vous voyiez que c'est une théorie du progrès, mais du progrès à 3 temps. L'autre limitation du marxisme, c'est celle qui a donné naissance à d'autres formes de pensée, en particulier au trotskisme, c'est que, après la Révolution, il semble que tout soit fini, quand la synthèse est constituée, elle l'est, c'est fini. Le trotskisme est une critique de ce caractère d'arrêt de la synthèse. Aucune révolution ne peut être définitive, c'est-à-dire, aucune synthèse ne peut être la dernière de toutes les synthèses. Cette critique-là vaudrait contre Hegel, qui avait imaginé une histoire de la philosophie, une histoire de la pensée qui se terminait justement par le système de Hegel, au-delà duquel il n'y avait rien d'autre. Il y a là une espèce d'égoïsme temporel. L'histoire existe jusqu'à nous, mais après, le temps devient un temps continu.
Le caractère triadique du temps, donc progressif, n'existe que jusqu'au moment où on est à l'état parfait, c'est-à-dire où on arrive au système de Hegel chez Hegel, on arrive au communisme chez Marx. Alors le trotskisme est une critique de ce caractère d'arrêt, c'est la théorie dite de la révolution permanente, c'est-à-dire selon laquelle le caractère progressif doit être continué. Les pires ennemis du communisme, ce sont les trotskistes, enfin l'opposition intellectuelle la plus vigoureuse au système marxiste, c'est le trotskisme, parce que c'est une théorie qui part du même point de départ, c'est-à-dire que c'est aussi une théorie du progrès, mais c'est une théorie du progrès qui n'est pas un progrès triadique fermé. C'est d'ailleurs pourquoi certains intellectuels catholiques cherchent plutôt du côté du trotskisme pour essayer de tuer le marxisme de l'intérieur. C'est très curieux, là il y a toutes sortes de jeux de force, vous savez, dans les relations entre intellectuels. C'est une chose assez intéressante à étudier, cela. Mais tout est autour de la notion de progrès, de ces oppositions-là. Comment se fait le progrès? Par triade ou pas par triade? Avec le jeu de la négativité ou pas? Est-ce qu'il peut y avoir une révolution définitive ou non? Voyez Jean Lacroix, critiquant par exemple la notion de la révolution dernière, ce qu'il appelle le grand soir, pour se moquer de la doctrine marxiste, mais tel ou tel militant lui disant que le jour du grand soir, Jean Lacroix ne vivra pas plus longtemps. C'est beaucoup plus sérieux qu'on ne pourrait le penser, mais enfin, pour les intellectuels qui, eux, ne sont pas toujours très sérieux, c'est un motif d'amusement, parce que cela fait partie de leur rhétorique que de considérer un rythme ternaire, ou au contraire un rythme qui ne peut pas être ternaire, ou bien un rythme ternaire qui doit continuer après, pour pouvoir aller au-delà. Je vous signale l'existence de ces problèmes. Ce qui importe, donc, c'est de voir que le problème du progrès, c'est le problème du moteur du progrès. À travers l'idée du rythme de progrès, des modalités du progrès, il y a quelque chose de plus profond, à savoir celui du moteur, la question du moteur du progrès. Que le progrès avance par opposition adversative, dichotomie donc et double frénésie, ou bien qu'il avance par un rythme triadique, cela n'a pas une importance extrême. Mais ce qui en a beaucoup plus, c'est de savoir ce qui fait que le progrès existe. Est-ce la négativité ou non? C'est là qu'il y a une différence. Alors qu'habituellement, dans la pensée commune, dans la pensée vulgaire, on oppose les doctrines qui sont des doctrines du progrès aux doctrines qui sont des doctrines de l'immobilisme, du non-progrès, de l'inexistence du progrès, de la vanité du progrès, ainsi de suite. Je crois que si on veut faire quelque chose d'efficace et de valable au niveau philosophique et même dans les autres domaines, c'est en réalité l'opposition entre les doctrines négativistes du progrès, type Hegel, Marx, et les autres doctrines du progrès qu'il faut fonder. C'est au niveau du moteur du progrès qu'il faut fonder son étude. Savoir si la lutte des classes, cela fera vraiment avancer, ou pas. C'est cela qu'il faut savoir si la négativité est ou n'est pas le moteur du progrès, si la douleur est ou n'est pas le moteur du progrès, pour l'individu. Cela, c'est beaucoup plus important que de savoir si, effectivement, il faut un supplément d'âme ou pas, parce qu'on est arrivé à la fusée, mais que par ailleurs, on est encore très mal élevé, des choses comme ça. Cela n'a aucun intérêt, laissez cela aux journaux, publications. Mais le problème philosophique le plus important à l'heure présente, c'est celui du moteur du progrès, c'est-à-dire du sens et du rôle de la négativité dans l'histoire et dans le développement de l'individu. Cela, c'est certainement beaucoup plus important, et beaucoup plus sérieux. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Je dirai encore quelques mots la fois prochaine sur la signification humaine du progrès, c'est-à-dire sur les limites du progrès. Pour une notion de situation dialectique. 1960. Note rédigée à l'occasion du 5e colloque philosophique international de Royaumont de septembre 1960 sur la dialectique, auquel Gilbert Simondon a assisté. Séparabilité des termes. Dia, logo.
Séparabilité du dia et du logo. Dia, continuité, relation entre, trespassement par un procédé autre que la superposition ou la division. Il n'y a pas à la fin ce qu'il y avait au début. 2. Différents sens, plurivocité des termes. Dia, changement par passage ou changement par altération, mutation d'état. Concevoir une dialectique du passage du sujet à travers des termes réels immuables sur lesquels on discourt, ou bien ontolectique, changement de l'être par mutation. Ce passage est-il passage, pour le sujet, d'un état, ou niveau de savoir, à un autre état ou niveau de savoir, ou bien ce passage est-il passage de l'objet? Ou encore, troisième possibilité, un passage de quelque chose de flottant, comme une opinion, qui est capable de se formuler de différentes façons, si bien que seules les situations seraient dialectiques. Donc, dialectique subjective épistémologique, dialectique objective, dialectique des situations à la fois sujet et objet. Le discours ou dialogue est une situation aisément dialectique, mais pas nécessairement. C'est la situation la plus aisément presque saturée, à la limite de l'absurdité et de la contradiction, surmontant sa contradiction par une découverte positive de dimension. Le discours dialectique, ou plutôt la situation dialectique du discours, peut être employé comme analogue, comme paradigme compénétrable à l'expérience intérieure. Mais peut-il jamais, ce discours, être rendu compénétrable à la réalité objet? Ce qui est dialectique, découverte d'une nouvelle dimension qui intègre à titre de nouvelle information ce qui faisait le décadrage des deux thèses, le décadrage étant lui-même partie intégrante de la découverte finale, du tableau dernier. Mais cela suppose que les deux termes primitifs soient simultanés. C'est un artefact du discours que de les rendre successifs. Et ce n'est pas exactement la contradiction ou la négativité, qui est le moteur du progrès, c'est l'ambivalence, c'est le oui et non, c'est la participation des participés et qui pourtant tend à être. Il y a motivation positive plus que motivation négative. La motivation positive vient du fait que cela se passe à l'intérieur d'une situation qui n'a pas su trouver sa structure mais qui pourtant existe selon une exigence de structure. La tendance à former un tout bien structuré existe et est forte. Il faut même qu'elle soit plus forte que l'opposition, la non-compatibilité au niveau de l'extériorité mutuelle. La tension vers la compatibilité doit dépasser la barrière répulsive de l'incompatibilité actuelle. Il faut donc être sensible à des signes de compatibilité virtuelle. Qu'il y ait des amorces de compatibilité complète virtuelle, une promesse, un pressentiment. Autrement dit, dans la situation, il faut qu'existent des amorces de relation entre les éléments, et que ces amorces soient assez fortes pour pousser à une action résolutive. La motivation pour la synthèse doit exister sous peine de nullité de cette possibilité. Il ne faut pas que ce soit seulement un possible mais une tournure de potentiel, un terme de potentiel. Or, ces potentiels ne peuvent se libérer, effectuer leur effet, que s'ils se colibèrent. Donc, il faut qu'il y ait ces liaisons préalables tendant vers l'unité, potentialisante, pour que l'effet puisse apparaître. Ce n'est pas la contradiction ou la négativité ou la lutte des classes qui est le moteur du progrès, mais le oui et non, la contradiction entre le oui et le non. Il y a des potentiels tendus vers l'unité et il y a des barrières. S'il n'y avait que des potentiels, ils s'actualiseraient tout de suite et de façon non constructive. S'il n'y avait que des barrières, elles resteraient sans pouvoir d'automodification. C'est l'ensemble constitué par les barrières et les potentiels qui peut apporter un changement. C'est donc l'antagonisme, ou la sursaturation qui fait que la situation peut être constructive. C'est une situation. La dialectique n'existe que sous forme d'une situation. Pour cette raison on peut nommer une situation dialectique vraie une situation translectique, ce qui implique un dépassement qui prolonge par une résolution qui continue tout en traversant des états successifs de l'être.
Optimiser la dialectique, c'est créer, avec les potentiels dont on dispose, la situation la plus tendue possible, pourtant résoluble. Socrate avec la maïeutique pratiquait une certaine dialectique. Embarrasser, faire perdre l'aisance, s'élever des barrières et à cela sert l'interrogation. Narcan poète, il fait engourdir, et en cela il est le poisson torpille. La contradiction est bonne comme barrière, pour maintenir les potentiels réellement potentiels et empêcher qu'ils ne s'actualisent trop tôt, comme on conserve une jeune fille vierge, et un couple chaste avant qu'il ne s'accouple. Mais il faut aussi que ce ne soit pas au point de faire perdre courage. Toutes les situations dialectiques ont leur acmé. L'acmé d'une situation dialectique est le moment où les potentiels, par rapport à la fin possible en découverte structurale, sont le plus haut qu'il se peut avant de commencer à s'épuiser et à retomber par fuite. D'où une tension positive et, dans la situation, une certaine confiance, un certain pressentiment faisant entrevoir la résolution possible, et donnant une espèce de pré-apaisement, une certaine prémonition de résolution, une apparition, en quelque façon. Les apparitions ne se font que dans les situations anxieuses. Les situations qui comportent un certain taux d'anxiété peuvent être dialectiques lorsqu'il y a une issue. Donc, nécessité d'une tension. Métastabilité et tension. La situation dialectique est une situation métastable. Métastable signifie qu'il y a des analogies de devenir entre les éléments mais que ce devenir est suspendu, arrêté d'une certaine façon et qu'il ne peut se déclencher que lorsqu'il y a dans cet ensemble certains liens de réseau possibles, action en chaîne, entre les éléments. Donc, il faut simultanéité de la montée des barrières et des liens de réseau. Si les liens de réseau existent avant, ils inhibent les barrières. Si les barrières existent avant, elles empêchent les liens de réseau. Il faut donc des liens assez faibles pour ne pas empêcher la genèse des barrières et des barrières assez faibles pour ne pas empêcher la genèse des liens. Dans ce cas, les barrières et les liens ont des genèses simultanées. L'optimisation de la genèse d'une situation dialectique ne peut se faire que de cette façon. Puis il faut que la résolution ait lieu lorsque les potentiels décroîtraient. D'où la dialecticité des situations dans lesquelles, à partir desquelles il y a individuation, naissance d'une structure unifiée. Un individu, domaine fonctionnel, est le résultat d'une opération dialectique. Mais la dialectique n'est ni de l'objet ni du sujet. Elle est de la situation, ce qui est une certaine relation mixte, plus primitive que d'objet ou de sujet. Elle est la source de la genèse. Objet ou sujet sont des termes extrêmes. Situation introbjective et intersubjective. Subjectivité et objectivité sont les termes extrêmes de ce que l'on pourrait nommer à la fois intersubjectivité et introbjectivité. L'intersubjectivité pourrait se nommer aussi bien l'introbjectivité. Enfin, les différents aspects des relations de situation peuvent interférer avec le fait que les relations de situation peuvent être à plusieurs étages, ou qu'il peut y avoir des relations de situation subissant le contre-coup de telle ou telle pression à l'extérieur. Une guerre peut cimenter la conscience nationale d'un peuple. Souvent il y a non pas isolement mais relation à un être extérieur. La négativité extérieure peut maintenir l'état de non-détente des potentiels, peut maintenir, donc, l'état de simultanéité des barrières et des potentiels à l'intérieur de l'ensemble qui est en lutte. Narcan poète. Ainsi c'est Socrate qui lutte contre et qui fait Narcan. Mais c'est dans le néophyte qu'il y a situation dialectique. Négativité. Autour de 1955. Note conservée avec les travaux préalables sur l'individuation. On peut considérer la négativité comme une des conditions pour qu'un individu ait un milieu propre réel. Platon déclare que tout homme, s'il n'a été contredit, fût-il le grand roi lui-même, demeure impur au fond de son cœur. Hegel voit dans la négation le moteur du progrès, sans aller aussi loin. Platon trouvait dans la négation le moteur de la dialectique, et les contradictions de la sensation étaient selon lui l'occasion de la réminiscence. L'amour, selon le mythe du banquet, est fils de Porro et de Peña.
L'oubli que l'eau du lait donne après la vision des idées et avant la redescente vers le sensible est présenté par Platon comme un caractère de la condition de l'individu. Le choix que les âmes font de leur future destinée, sous la forme d'un corps qui sera leur lot et déterminera toute leur vie sensible, semble résumer tous les aspects divers de cette négativité essentielle à l'individu. Choisir, ce n'est qu'en apparence anéantir les possibles que l'on n'embrasse pas, selon la description de Gide qui évoque l'angoisse de ne pouvoir tout étreindre. Choisir, c'est en fait mettre en œuvre les forces de son milieu propre, qui commencent aux limites extérieures du corps. Nous pouvons remarquer que Platon représente les destinées individuelles par les aspects extérieurs d'un corps plutôt que par des éléments intérieurs de caractère, car ce sont ces éléments extérieurs qui sont à la fois objets et principes de choix. La négativité mérite en ce sens d'être considérée comme une manifestation de la réalité d'un milieu propre pour l'individu, et non comme une pure relation avec une absence d'être. La négativité qui pour les existentialistes, devient une nature, tout en conservant en partie son caractère de négation logique, serait une expression du milieu associé de chaque individu, l'impression d'authenticité que le sujet éprouve dans tout ce qui met en jeu son existence manifeste et objective est du même ordre. On pourrait se demander enfin si l'aliénation comme dédoublement de la personnalité ne pourrait pas venir en quelque manière d'un détachement mutuel de l'individu manifeste et de l'individu comme milieu propre. Le manque d'intégration à la société que l'on remarque en général pourrait être également un manque de relation entre l'activité manifeste et le milieu propre. La vie spirituelle, avec ses pratiques appropriées, est un effort pour instaurer une réflexivité qui fait correspondre plus étroitement les deux parties de l'individu. Le subconscient est non de la pensée inconsciente, mais les schèmes fondamentaux du milieu propre d'un individu. Il y a une relation entre le corps propre et le milieu propre. Le milieu propre est une partie de l'univers avec laquelle le sujet entretient des relations récurrentes. Cette notion est différente de celle de paysage intérieur, tel que Georges Gusdorff l'a défini. Le corps propre est par contre un milieu qui peut ne pas comporter uniquement des causalités récurrentes. Mais tandis que le corps propre est nécessairement un, le milieu propre peut au contraire comporter des oppositions et des contrastes, au point d'être véritablement multiples. Ainsi, l'individu est aussi essentiellement dans les marges extrêmes de lui-même que dans son intimité inexpugnable. La liaison de l'amour et de la mort, du danger et de la découverte de soi-même dans l'épreuve met en lumière cette existence d'un milieu propre de l'individu. Optimisme et pessimisme, texte non daté, dont le format est celui des reprises de travaux d'étudiants à Poitiers, années 1955 à 1963. L'optimisme et le pessimisme sont généralement envisagés comme des attitudes psychologiques ou des systèmes métaphysiques. Or, le caractère de chaque être lui donne une attitude, et la genèse des systèmes métaphysiques s'explique souvent par l'évolution historique. Il faut donc concevoir de quelle manière l'optimisme et le pessimisme deviennent des morales, présentant une vision éthique du monde, et définissant la table des valeurs. Psychologiquement, l'optimiste correspond au type somatique du dilaté, le pessimiste est au contraire un rétracté. Le premier éprouve une jouissance à se mettre plus largement en communication avec le monde, le second cherche à se préserver des atteintes du monde et à s'enfermer en lui-même. On peut accepter que ces attitudes ne soient pas constitutives, mais acquises historiquement, et on peut alors faire la genèse de ces attitudes. Cependant il semble qu'un élément naturel soit au fond de ces deux attitudes. Métaphysiquement, l'optimisme est une doctrine selon laquelle la quantité totale de mal métaphysique, moral et physique va en décroissant dans l'univers au fur et à mesure que le temps passe. Le temps travaille pour l'homme. Il y a progrès. Le pessimisme consiste au contraire à affirmer que le déroulement du temps apporte une augmentation de la quantité de mal dans l'univers. Le temps travaille contre l'homme. Moralement, essayons de voir la liaison de la métaphysique et de la psychologie. 1. Si le temps travaille pour nous, il suffit de le laisser couler,
et d'accueillir ce que son déroulement engendre, l'événement, ce fils du temps, n'est pas à redouter, d'où l'intérêt qu'il y a à s'ouvrir le plus largement possible au monde. C'est à l'extérieur et dans l'avenir qu'est le bien. La volonté humaine, qui accélère le devenir, est bonne, et il faut lui donner toutes les permissions que requiert son libre déploiement. 2. Si le temps travaille contre nous, l'événement est au contraire à redouter. C'est à l'intérieur et dans le passé qu'est le bien. La volonté humaine, qui accélère le devenir, est mauvaise, et il faut la contrôler et la freiner autant qu'on peut. Conséquence. Ce par quoi l'homme participe au devenir historique, sa nature, l'ensemble du corps, des tendances, des instincts, est donc à promouvoir dans le premier cas, et à inhiber dans le second. Dire que la nature est bonne ou que la nature est mauvaise, c'est dire que le dynamisme de la nature, c'est-à-dire le déroulement du temps, s'exerce d'un état moins bon vers un état meilleur, ou d'un état meilleur vers un état moins bon. L'affirmation morale sort donc de la fusion d'une représentation consciente systématique et d'une attitude vitale. Mais quelles sont les causes de cette représentation et de cette attitude vitale? L'une des causes est l'appartenance de chaque individu à une société qui est ou bien en train de s'accroître et de s'organiser, ou bien en train de se désorganiser. Analogiquement, on pourrait dire qu'une cellule d'un corps jeune et sain est optimiste, elle croit en l'avenir, elle participe au dynamisme créateur, et qu'une cellule d'un corps vieux est pessimiste. Elle épargne ses réserves et s'use le moins possible. Elle se nourrit d'elle-même, elle déduit, et par conséquent pour retarder la mort elle minimise l'activité. Si l'on veut faire une réduction eidétique du pessimisme et de l'optimisme, il faut abandonner d'abord le préjugé selon lequel ces deux attitudes d'esprit proviennent soit d'une prédisposition naturelle, celui qui voit la vie en beau, ou le mauvais vitrier des poèmes en prose de Baudelaire, soit d'un système métaphysique, matérialisme ou spiritualisme. En fait, optimisme et pessimisme sont des conduites. Ces conduites peuvent créer une attitude naturelle semblable à un trait inné de caractère, rétraction, dilatation, ou engendrer une vision du monde. Mais ces deux formations sont secondaires, constituent des conséquences, et il faut les éliminer lors de la réduction. Une conduite d'optimisme est celle qui fait une large place aux sentiments et aux actes positifs, et dont le style général est la confiance, ou l'espérance. Un sentiment positif, comme l'amour ou l'amitié, est celui qui porte à un accroissement d'être, à un plus-être en nous-mêmes et en autrui. Le sentiment positif est celui dans le déploiement duquel nous nous ressentons centre de force tourné vers l'extérieur, capable d'apporter un message ou une modification positive dans l'existence de l'autre. Ceci est la générosité. L'optimisme est donc la structure d'une expérience créatrice perpétuée. Son essence est la joie du devenir créateur conscient de son activité. Le pessimisme est une conduite en apparence plus complexe, et qui possède alors pour elle les prestiges de l'intelligence ou du discernement tacite. Il est une conduite réflexe et parfois réflexive, et apparaît dans le mécanisme de la régulation interne de notre conduite par elle-même. La conscience que nous prenons de notre propre conduite engendre des schèmes qui influent sur cette conduite elle-même. Une fraction de notre conduite, qualifiée par les événements qu'elle entraîne, est donc ainsi reportée au bout d'un certain temps dans notre conduite ultérieure, dans laquelle elle s'insère parmi les motifs et les mobiles. Si nous n'avions ainsi que la perception et la mémoire, facultés du présent et du passé, nous serions soumis à l'acceptation de la conséquence de nos actes passés, qui agirait mécaniquement sur la genèse de nos actes présents. Mais en fait la faculté de prévision nous rend sensibles par anticipation aux résultats de nos actes. Et avant l'acte nous ressentons déjà son achèvement, nous vivons son achèvement avant d'avoir mis en jeu l'effort qui accomplira l'acte. D'où une rétroversion du temps qui referme son cercle sur l'action humaine devenue déjà accomplie avant d'être physiquement agie. La vie se présente alors comme une série de structures squelettiques d'actes à accomplir. Le futur n'est plus un avenir, c'est un inexorable devant-être.
Le sentiment d'obligation morale, une nécessité à tergo-transporter du passé dans l'avenir, remplace le dynamisme de l'action humaine. L'homme ne vit pas dans le passé, comme on le dit parfois, car la vie dans le passé est une vie factice par l'imagination, mais il fait de son avenir un déjà passé, un futur antérieur ou futur passé, comme disent certains grammairiens. Il ne reste donc rien à construire. Ou plutôt tout serait bien à construire, mais la construction possible que le sujet produit est une forme appauvrie se découpant sur le fond plus riche et plus parfait de l'acte prévu et projeté. D'où le perpétuel manque d'être qui caractérise le pessimisme. L'homme est mis à distance de la réalité. Il est en retard sur l'être, et au-dessous de l'être. Cela explique que le pessimisme est facilement du monde humain une vision théâtrale, Schopenhauer et le vouloir vivre, l'illusion de l'acte volontaire libre, l'espèce qui veut un descendant. Ce fatum mahométanum dont parle Pascal reste une des formes du pessimisme, ou plutôt il est son aboutissement dernier. Mais alors y a-t-il une valeur du pessimisme? Il recèle une vérité, presque une révélation, et toute la valeur du christianisme vient de ce qu'il est un merveilleux moyen de créer le pessimisme. Le christianisme est né du sentiment que le pessimisme possède une valeur métaphysique. Seulement ce scepticisme de la volonté qu'est le pessimisme doit être entièrement conservé dans ce qu'il possède de positif, et non pas transformé en une simple technique pour conserver l'inquiétude et rapidement guéri par l'arrivée de la révélation et le recours à la transcendance. Car le recours à la grâce est le retour à une seconde nature, une surnature, et peut-être au milieu de cette seconde vie naturelle peut-il exister encore un autre pessimisme, un pessimisme surnaturel, le pessimisme de la foi. C'est celui que Jeanne d'Arc ressent lorsqu'elle offre son âme à l'anéantissement pour que les damnés affolés de souffrance soient sauvés. La raison essentielle du pessimisme est la limitation métaphysique de l'individualité. Le christianisme est-il un pessimisme? Le christianisme suppose à la base une situation de pessimisme, avec ce manque d'être et cette mise au futur antérieur qui en sont les traits principaux. C'est pourquoi il lutte avant tout contre le manque d'inquiétude, qui est, positivement, le contentement de soi. Ainsi Pascal vise à inquiéter le non-chrétien, en lui faisant ressentir le creux qui existe dans sa conscience et son être. Le divertissement, ce dynamisme de l'être que Pascal juge vide, n'a pas d'autre fonction que d'empêcher l'homme de sentir son vide, car Pascal estime que le divertissement n'est pas spontané et primitif, mais voulu et consciemment ou subconsciemment recherché pour éviter le sentiment du vide. Pascal supposait donc ainsi une substantialité de l'individu. Ensuite, une fois constitué, s'il ne l'était pas déjà, ce pessimisme, le christianisme apporte une solution et un apaisement aux problèmes de la destinée et à l'inquiétude humaine. Il donne en particulier une espérance appuyée sur la croyance en l'existence d'une transcendance. Il ouvre vers l'avenir, le salut, cette existence que le pessimisme avait fermée. Il y a donc deux temps dans la conscience chrétienne. La fermeture circulaire du temps créé, et l'accès à l'espérance par la foi, qui est un retour à l'être. Si l'on suppose que le primitif détachement de l'être n'était pas accompli, existence naturelle, dynamisme foncier de l'être vivant, il faut l'accomplir en montrant que la nature est haïssable. Il résulte de ceci que, psychologiquement, le christianisme doit apparaître. 1. À un homme qui vivrait au niveau naturel, comme un pessimisme qui vient créer en lui l'arrêt du dynamisme naturel. 2. À un homme qui est par lui-même arrivé au pessimisme, comme un optimisme qui le guérit et le console, c'est-à-dire allège sa solitude et la comble. 3. À un homme qui aurait trouvé la voie du dépassement du pessimisme par l'immanence, comme un optimisme impur. En un certain sens, le christianisme n'accepte pas de vivre assez longtemps dans le pessimisme. Il veut une immédiate guérison, par une magie intérieure qui est la révélation. Mais le pessimisme est dans la vie morale l'équivalent du scepticisme dans la vie intellectuelle. Il faut accepter sous la forme de la relativité de la connaissance l'immanence du scepticisme,
plutôt que de le transcender par le recours au découpage du monde de la connaissance en deux domaines, celui du connaissable et celui de l'inconnaissable. C'est là un mauvais relativisme, une espèce de trop facile manichéisme de la connaissance. Courage de la totalité, d'assumer la totalité. Égoïsme de la mot manquant, qu'est le positivisme. En somme, il faut que dans l'effort moral on découvre une voie d'élargissement de l'individualité. Car il ne faut pas substantialiser l'individu. Le pessimisme dans le domaine de la science cybernétique. On pourrait considérer le pessimisme comme un état métastable, qui est d'une plus haute quantité d'informations que l'optimisme primitif, mais d'une moins grande quantité d'informations que l'état de générosité qui doit dominer le pessimisme. Le pessimiste assimile des raisons de pessimisme et s'en nourrit. Il laisse de côté ce qui détruirait son état. D'où l'entretien de l'état pessimiste par lui-même, un auto-entretien. Mais cet état peut cesser brusquement comme cesse d'exister un atome d'uranium, ou comme meurt un corps organisé. Pour cela il faut un changement du niveau d'énergie psychologique, qui ne peut qu'être une augmentation. Il faut amener le pessimisme à se désintégrer. Et pour cela il faut rayonner sur lui une assez grande quantité d'énergie. Le pessimisme ne peut jamais retourner à l'état d'optimisme, l'état de nature, mais il peut transfigurer son être, opérer une véritable transmutation de son être. On peut supposer que la rencontre de plusieurs pessimismes, au lieu d'augmenter la négativité de cet ensemble, crée une information supérieure capable d'opérer cette transmutation. Même en soi peut-être une assez grande force de l'existence dans le pessimisme peut amener une conversion, et cet état métastable se commue en un état métastable plus élevé. Si le pessimiste rencontre un optimiste, il ne peut éprouver que du désir. Mais si le pessimiste rencontre une âme et une vision du monde semblable à la sienne et qui a aussi finement et profondément le sens des valeurs, ils peuvent tous deux accéder à un nouvel état d'être. Leur vie se réoriente. Les encyclopédies et l'esprit encyclopédique. Vers 1950. Texte conservé avec un premier texte préparatoire ainsi dédicacé à Pierre Verdier, qui m'a donné l'idée et fourni plus d'un fait. Pierre Verdier, collègue et ami de Gilbert Simondon, enseignait les lettres en Hippocagne au lycée Descartes à Tours. Dictionnaire et encyclopédie. Le dictionnaire est œuvre de classement des structures selon une structure choisie comme principe de classement. L'encyclopédie est œuvre de schématisation des opérations selon une opération choisie comme principe de schématisation. Dictionnaire et encyclopédie ont ceci de commun qu'ils procèdent d'une intention d'unifier le multiple. Mais la nature des termes à unifier, aussi bien que l'ordre qui réalise cette unification, sont profondément différents et même antithétiques. La nature des termes à unifier définit l'opposition de base entre dictionnaire et encyclopédie. Le dictionnaire unifie des structures, c'est-à-dire des déterminations statiques et fixes. Non seulement il les unifie, mais il les rend plus statiques et plus fixes si l'usage dynamique de ces structures leur a laissé une certaine plasticité. Tout dictionnaire, en vertu même de sa matière, tend à édicter un code et à fixer des structures encore mouvantes. Fréquemment, la population de structures auxquelles le dictionnaire donne un code est celle des mots d'une langue. Il devient alors glossaire ou lexique. Par là même, cette population policée de mots devient une société fermée. Chaque mot inscrit au dictionnaire a reçu par cette inscription un droit de citer. Quelques mots tolérés ont un statut de métèque. L'analogie entre un dictionnaire et une société fermée fait du dictionnaire le symbole réel d'une société fermée, c'est-à-dire le signe de reconnaissance ésotérique grâce auquel un membre reconnaît un autre membre, au sens où reconnaître signifie identifier. C'est pourquoi tout dictionnaire peut se définir par sa signification sociale. Il s'adresse soit à la bonne société, soit aux gens de lettres, soit aux gens du monde. Le dictionnaire est à l'usage d'un certain groupe, et il recèle une normativité fermée. Il peut devenir dictionnaire des usages, c'est-à-dire des bons usages. Le dictionnaire triomphe dans la morphologie,
et s'applique à la sémantique non dans un esprit d'objectivité universelle, mais afin de reconnaître et de consacrer un usage légitime. Tout dictionnaire de la langue française devient dictionnaire du bon français. Il permet de parler Vaugelas. Le dictionnaire de l'Académie manifeste fort un tel pouvoir normatif. Notons enfin l'analogie de la défiance académique envers l'introduction subreptice de mots étrangers dans la cité des lettres et de la sévérité des services d'immigration dans une nation. Pour qu'un mot soit accepté, il faut qu'il ait un passé littéraire ou historique, et qu'il arrive non seul et sans escorte, mais accompagné d'une citation. Alors il est reçu avec les honneurs de l'hospitalité. Le mot d'un auteur est reçu parmi les mots autochtones lorsque l'auteur est reçu dans la société à laquelle est destiné le dictionnaire. La relation d'hospitalité est en effet l'institution qui assouplit la limite de la cité fermée. Une société close est encore plus missionnéiste que xénophobe. Un mot autochtone nouveau a plus de mal à se faire accepter qu'un mot étranger ancien, et par conséquent noble. L'encyclopédie cherche au contraire à unifier des opérations. Elle est foncièrement technologique. Par là même, elle procède d'un régime de pensée ouverte, tournée vers l'avenir. Elle n'est ni missionnéiste ni xénophobe, et vise à élargir le cercle temporel et social de son information. Elle veut réaliser une totalité dynamique des opérations humaines. Le cercle encyclopédique ne vise point à exclure mais à inclure. Pour rassembler toutes les opérations humaines, il faut découvrir une opération humaine fondamentale dans laquelle toutes les autres puissent coïncider. C'est l'opération d'enseignement, qui les renferme en les multipliant. L'intention encyclopédique est donc d'abord pédagogique. Corrélativement, elle ne s'adresse pas à un groupe social fermé, déjà constitué, mais à des êtres virtuels, en voie de formation, à des êtres enfants et adolescents, à une humanité dynamique. Tandis que le dictionnaire consacre un achèvement inévolutif en codifiant une entéléchie consciente, l'encyclopédie participe à un devenir en publiant les schèmes d'une genèse. Le dictionnaire ne peut se concevoir qu'achevé. Sous cette forme il devient monumentum aere perennius, monument plus durable que les reins. L'encyclopédie est nécessairement inachevée. Elle ne cherche pas à se substantialiser, mais à s'incarner dans le devenir. Tout ce qui est structural en elle peut s'anéantir, mais sa force dynamique se perpétue en s'incarnant dans une civilisation. L'encyclopédie de Diderot n'est pas un livre désuet, mais une force qui a fait naître des fabriques, des machines, des laboratoires. C'est pourquoi l'encyclopédie s'adresse à un public universel, sans considération de langue, de classe, de nationalité, ou de race. Elle répand des systèmes universels de mesures et de symboles, sans respect des usages particuliers. Elle rationalise parce que la raison est moyen d'universalité. Son langage, de préférence en planches de schémas et graphiques, n'est plus asservi aux idiomes particuliers. Il est directement opératoire. C'est le langage du geste figuré. Enfin, l'encyclopédie est aux prises avec l'instinct de fermeture des communautés professionnelles, jalouses de leurs secrets et tours de main enseignés de génération en génération. Il faut d'abord triompher de ce premier instinct de fermeture en publiant les opérations des métiers. Publier, c'est mettre au grand jour, c'est profaner, mettre hors du témenos pour que tous puissent voir. Le langage des métiers est un rituel qui protège par sa valeur ésotérique un sacré d'espèce particulière, à savoir le geste de l'opération laborieuse. Le langage ne profane pas, parce qu'il est entendu sans être compris par ceux qui ne sont point initiés. Au contraire, la vue profane, car elle expose et révèle directement à tout spectateur, initié ou non, l'objet sacré. Représenter les outils ou les machines d'un métier, et publier ces représentations, c'est détruire la fermeture ésotérique des corporations et des métiers. Sur ce point important, l'encyclopédie se sépare du dictionnaire en ce qu'elle reproduit non des images des objets, mais des schémas, c'est-à-dire des figurations graphiques qui dévoilent la manière dont l'objet est fait, et la manière dont il fonctionne ou dont on l'utilise s'il est outil ou machine,
le schéma est le symbole d'une opération. L'encyclopédie est le geste autodidactique d'une société en voie de formation. Le principe de classement peut être extérieurement le même dans le dictionnaire et dans l'encyclopédie. Ce peut être, par exemple, l'ordre alphabétique ou l'ordre logique. Ce peut être un mixte de ces deux ordres, sous forme d'une liste alphabétique de mots souches renvoyant à un certain nombre d'articles différents. Le refus ou l'absence d'une table analytique à la fin d'un ouvrage indique qu'il accepte ou exige d'être un dictionnaire et non une encyclopédie. La présence d'une table analytique dans un ouvrage, même relégué par fragments à la fin des principaux articles, indique, ou dissimule, la nature encyclopédique du travail. Ainsi, grâce à d'habiles renvois, le dictionnaire philosophique est en réalité une encyclopédie qui a pour but d'apprendre à penser librement. Les renvois sont comme des schémas intellectuels qui enseignent des jugements, c'est-à-dire des opérations de la pensée. Ils ont la valeur et la fonction des flèches ou pointillés par lesquels une gravure figure un geste et prend un sens dynamique. L'encyclopédie est aussi volontiers étymologiste, comme elle est historienne, parce qu'elle cherche à découvrir dans la structure du mot un schématisme enfoui, une opération cristallisée, un jugement implicite qui témoigne d'une invention sémantique. Elle préfère la sémantique à la morphologie, parce qu'elle est elle-même ouvrière en signification. Elle s'attaque à se donner qu'est le mot pour redécouvrir en lui un geste déposé, une intention oubliée qu'il faut faire revivre, libérer, dégager de l'usage, fût-il le bon usage. Elle n'accepte pas que le mot, cette œuvre de l'homme, s'aliène, devienne opaque et mystérieuse pour se retourner contre l'homme. Connaître la genèse du nomen, non, c'est l'empêcher de devenir numen, divinité. L'homme ne doit pas se prosterner devant son œuvre en la croyant achevée, immuable, venue de Dieu. Pour démystifier le langage, il faut le montrer inachevé, perfectible, en voie de constitution. Ainsi les sophistes anciens, dans leur foi en l'homme, recherchaient la rectitude des dénominations en supposant une logique systématique à l'origine du langage. Platon examine et met en pratique leur méthode dans cette belle encyclopédie linguistique qu'est le Cratyle. D'une manière universelle, l'intention encyclopédique suppose une affirmation de la possibilité du progrès. L'homme est zoion politikon, vivant qui forme des groupes, et il se définit par ce qu'il fait, non par ce qu'il est. La civilisation est l'unité organique de tous ces dynamismes opératoires, et le progrès est le sens de ce dynamisme. Croire à la valeur de la civilisation, c'est croire d'abord à l'existence d'une unité organique réelle de tous les efforts opératoires. L'idée de progrès affirme la continuité et la cohérence temporelle de toutes les inventions et de tous les perfectionnements. Elle fait que l'individu réalise et ressent sa participation à cette humanité qui est comme un seul homme qui apprendrait toujours et n'oublierait jamais, selon le mot de Pascal. Être encyclopédiste, c'est définir l'homme par son opération et non par sa structure. C'est refuser de l'envisager comme enfermé dans un statut fixe qui le rattache à une autre puissance que lui-même. C'est vouloir le libérer de toute aliénation, parce que l'aliénation est l'inhérence à l'être d'une structure incoercible qui l'enchaîne et nécessite ses actions. Remplacer le statut de transcendance par un contrat d'immanence qui relie l'homme à son semblable, c'est échapper au fatum de la solitude individuelle pour amener l'être à découvrir sa participation à l'aventure humaine ouverte. Préférer l'ordre opératoire à l'ordre structural, la méthode au système, c'est fonder l'humanisme universel. L'esprit encyclopédique, les sophistes anciens sont les encyclopédistes du IVe siècle avant Jésus-Christ. Comme leurs successeurs du XVIIIe siècle, ils sont technologues. Refusant les interdits des classes et des castes, ils trouvent honorable la pratique de toute opération. L'un d'eux se vante d'avoir lui-même cousu ses souliers et fait son vêtement, ce qui est une preuve de puissance et d'efficience créatrice. À leurs yeux, tout le donné social est l'œuvre d'une invention humaine, d'une convention, d'un choix. La société vient d'un contrat, qui préfigure le contrat social du XVIIIe siècle.
Les dieux eux-mêmes sont les produits de l'esprit humain. Ils sont des mythes, et accroissent le contenu d'une civilisation riche de pensées. Faire le panégyrique d'Athènes, ce n'est pas louer patriotiquement une cité en ce qu'elle possède d'exclusif, mais vanter en elle la plus ouverte et la plus universelle des villes, la plus accueillante et la plus neuve, la plus cosmopolite dans son désir chaleureux d'inspirer au monde grec une fraternité panhellénique. Cette perpétuelle panégyrie, fête rassemblant le peuple comme la nomme Isocrate, au plus haut point de son action, c'est le symbole vivant d'une civilisation en progrès qui appelle autour d'elle toutes les gloires et tous les arts. Athènes est une encyclopédie agissante et réelle qui est le centre dynamique d'une humanité civilisée. Nous découvrons, par ce rapprochement du IVe siècle grec et du XVIIIe siècle français, que l'intention encyclopédique se manifeste à une époque de culmination et dans un pays où le rayonnement des lettres, des arts, des sciences s'exerce comme une constante opératoire sur un grand brassage d'opinions, d'idées religieuses, d'inventions, de formes nouvelles. Dans un état où les structures sociales ou idéales sont plus fermes que l'activité des hommes, l'intention encyclopédique ne peut pas naître. Par contre, elle naît naturellement dans un monde où l'activité humaine est un terme de référence plus stable que toutes les structures. Elle peut en particulier exprimer l'aspiration d'une classe nouvelle à remplacer une classe ancienne structurée en castes. D'où le rôle de l'encyclopédie de Diderot dans la formation et l'expression de la conscience de la bourgeoisie au XVIIIe siècle. La défiance que cette œuvre inspirait ne venait pas seulement de quelques articles frondeurs, mais de toutes les forces sociales novatrices qu'elle unifiait et exprimait. Aristophane le traditionnaliste accuse dans les nuées les sophistes de dire et d'enseigner kenonti, quelque chose de neuf. Le dernier trait sociologique de l'esprit encyclopédique est le cosmopolitisme volontaire et conscient. L'encyclopédiste est grand voyageur, qu'il soit Diderot ou Prodicos. Il peut être métèque, comme Isocrate, ou étranger immigrant, comme Aristote. Cette opération du voyage, qui lui donne une vision dynamique du monde, le met aussi dans la nécessité de recevoir en tout lieu un droit de cité temporaire. Or l'encyclopédiste pourrait se désigner par le caractère que Novali attribue aux philosophes. Il se sent partout chez soi. Le savoir encyclopédique, l'esprit encyclopédique, prise de possession réductrice de l'espace et du temps, font que l'on appartient à toute patrie. Ils sont des symboles auxquels se reconnaît la relation d'hospitalité, et si elle ne préexistait, il la créerait. Voyager philosophia eneken pour la philosophie, comme les premiers philosophes grecs, c'est se conduire en encyclopédiste. L'esprit encyclopédiste peut même se plaire à développer un certain exotisme, substitut d'un voyage au pays lointain et soutien de la rêverie aimant à faire un voyage autour du monde. Les encyclopédistes du XVIIIe siècle se réjouissaient d'apprendre que le roi avait cherché dans leur ouvrage des renseignements à l'article « poudre » et Madame de Pompadour à l'article « rouge » comme le narre Voltaire. La date de parution de l'encyclopédie n'est point éloignée de celle du voyage en Perse. Les encyclopédies naissent de préférence aux époques et dans les milieux où l'on sait voyager pour l'agrément et le profit. A. Jardé, dans son ouvrage sur la formation du peuple grec 1923, page 216, oppose le tempérament phénicien au tempérament grec. Les Phéniciens ne sont que des marchands préoccupés d'écarter leurs rivaux et de s'assurer le monopole de l'exploitation. Aussi gardent-ils jalousement le secret des routes suivies et des pays découverts. Symbolique est l'anecdote du vaisseau phénicien qui préfère se jeter à la côte plutôt que de révéler au bâtiment grec qui le suit la route des îles de l'Étain. Le grec a un tout autre tempérament. Certes, il ne méprise pas les profits matériels, mais chez lui la simple curiosité est aussi forte que le désir du gain. Tout grec voyage, comme dit Aristote de Solon, 4, emporianama kai thurian, pour faire du commerce et pour voir du pays. De plus, s'il aime s'instruire, il aime tout autant faire profiter les autres de ses connaissances. A. Jardé cite la politique d'Aristote, d'où est extraite l'expression appliquée à Solon. Il renvoie également à Hérodote, 3, 139,
où nous retrouvons une idée très voisine. C'était d'ailleurs presque un lieu commun, lorsqu'un biographe grec décrivait le voyage d'un homme distingué, de le motiver par des fins pratiques et contemplatives. Nous voyons Platon lui-même, chez Diogène Laërce, faire voile vers l'Égypte avec une cargaison d'olives. Or, cette encyclopédie platonicienne qu'est le Timée est en partie le récit d'une exploration dans le territoire, la religion et la science des Égyptiens. Explorer et narrer son voyage, c'est agrandir le cercle géographique du monde connu, ce cercle du connu qui refoule l'inconnu, ce cercle de lumière qui rayonne dans les ténèbres à partir d'un centre, c'est la navigation en rond, le périple. L'intention encyclopédique trouve son paradigme opératoire dans l'exploration circulaire. Le monde du connu prend la forme d'un cercle au centre duquel est le sujet connaissant. L'élargissement horizontal d'un cercle est le contraire de la migration, de l'exode qui porte linéairement un peuple en marche vers une terre promise. Il y a une intuition de marin et d'insulaire dans le désir du périple. Cette opération pose le postulat implicite que l'on part du centre, que l'on connaît le centre, et qu'on revient au centre. Voyager par mer en revenant à son point de départ, ce n'est pas excentrer ou décentrer le monde. Émigrer, se déplacer en nomade à travers un continent, c'est se décentrer et transcender, au sens propre du terme, les limites du monde jadis connu. Le peuple qui émigre franchit des limites. Il ne se sent pas partout chez lui. Le navigateur qui explore le monde ne franchit pas de limites, car il part de l'intérieur d'un cercle et augmente la longueur de ses rayons. Il est et demeure, alors même que sa connaissance progresse, à l'intérieur du même domaine indéfiniment extensible. Cette dilatation sans rupture et sans métambasie et salaud, changement de plan, d'ordre, c'est le progrès, et c'est aussi l'immanence. Après l'époque des grands navigateurs de la Renaissance, Bacon fait remarquer que c'est en voulant faire le tour du monde par mer qu'on a pu découvrir un continent nouveau. L'image du cercle sert à Bacon à décrire, et à organiser, le monde des connaissances humaines sous le nom de « Descriptio Globi Intellectuali ». De là provient sans doute l'analogie significative entre le schème du cercle pour désigner le monde géographique, l'univers, et le caïclo, cercle, de cet enseignement en cercle que réalise l'encyclopédie du savoir universel. Savoir universel sur l'univers, et surtout exploration continue, sans lacune, des capacités humaines prouvées par leur conquête, tels sont les caractères qui semblent réserver l'entreprise encyclopédique à un peuple puissant, actif, qui s'identifie au centre vivant de la civilisation, du commerce, des échanges de toute espèce. Ce peuple alors peut non seulement explorer le monde en cercle, mais enseigner en cercle autour de lui. L'universalité encyclopédique est voisine du désir de rayonneur, elle est impérialiste. L'encyclopédie de Diderot exprime le rayonnement de la France au siècle des Lumières. Elle eut 4 éditions à l'étranger. Un peuple pourchassé, écrasé par la guerre, dispersé, comme le peuple juif, ne peut produire une encyclopédie. Pour produire une encyclopédie, il faut être animé par un désir d'expansion, de création, de construction, non par un instinct nostalgique de découverte de la terre promise ou de reconstruction du temps. Quelle que soit la force intellectuelle, le désintéressement ou l'appétit de connaître d'un peuple, il faut d'abord que ce peuple ait trouvé son unité nationale avant de pouvoir produire son encyclopédie. Avant ce moment, un peuple, dans sa nostalgie d'une structure qu'il ne possède pas, se représente l'homme par sa structure plus que par son opération. L'opération n'est que secondaire, magique ou rituelle, c'est-à-dire consacrée à la création d'une structure ou au rappel d'une structure disparue. Un rite social est le geste qui remplace, sous forme d'un devoir religieux, une institution abolie et oubliée. Un tel peuple à la recherche de son unité et de sa stabilité élabore des mythes et des rites, non un savoir encyclopédique. Au contraire, l'encyclopédiste est l'homme qui, vivant dans une nation depuis longtemps structurée par les usages, les lois et les institutions,
a le sentiment d'un fonctionnement facile et pour ainsi dire automatique des structures sociales. Il ne sent plus l'utilité de la mythologie des croyances et du rituel pour soutenir les institutions. Tout statut lui apparaît comme un contrat oublié. Fort de sa nationalité riche en coutumes, conscient de l'unité de son pays, ce rationaliste devient un cosmopolite. Le rationalisme encyclopédiste définit le retentissement intellectuel d'une réalité sociale. Une nation a acquis un tel degré de maturité et de stabilité de ses institutions qu'elle ne s'aperçoit plus de leur soubassement d'affectivité sociale irrationnelle, vivant sur la stabilité de cet héritage qu'elle n'entretient plus par le rite religieux, elle vit en faisant abstraction de toutes les forces affectives, obscures, irrationnelles, sociales en substance qui structurent la pensée de l'homme selon les schèmes de la participation, et son action par les interdits et les obligations. Dans cette société constituée qui dure dans l'état où elle est pendant plus d'une génération, l'enfant prodigue qu'est l'encyclopédiste fait une débauche de liberté de vie et de liberté d'esprit. Il est individualiste, et son goût du voyage exprime son indépendance. Tandis que la mythologie contraignante du sacré s'élabore dans l'affectivité angoissée d'une caravane en marche à travers le désert, l'encyclopédiste voyage seul à travers l'Europe où il est partout chez lui, pour saper par la liberté de sa pensée et le libertinage de sa vie les fondements de l'obscurantisme dans les peuples. Encyclopédie et démocratie, la sociologie nous introduit ainsi à la psychosociologie, ou plus exactement à la dynamique des groupes. Une encyclopédie, savoir universel et enseignement universel de toutes les opérations humaines à travers le temps et l'espace, ne peut être mise en œuvre que par une équipe d'hommes, par un cercle. Or, il ne suffit pas, pour qu'une œuvre soit rédigée, qu'un chef de travaux donne à chaque ouvrier à gage un article à composer. Cette équipe est une équipe de pairs, qui sont tous auteurs, et ne peuvent être assemblés par la rigueur administrative d'un rapport hiérarchique, ils collaborent. Le dictionnaire est l'œuvre d'un seul, ou de plusieurs hommes travaillant successivement à la même tâche envisagée par chacun d'eux dans sa totalité. Une éventuelle répartition du travail ne pourrait être opérée que par un administrateur s'adressant à des subordonnés. L'encyclopédie n'est au contraire non sous un régime d'absolutisme, mais sous un régime d'opinion. L'unité n'est pas administrative mais affective et dynamique. Le chef de l'équipe peut devenir un tyran, mais jamais le princeps legibus solutus, prince affranchi des lois de la monarchie absolue. Ce chef tire son autorité de son prestige, comme un général victorieux auprès duquel on aime à combattre parce qu'il est Félix chanceux et qu'il porte chance à tout ce qu'il entreprend. Une encyclopédie se prépare dans le secret. Sa parution est une offensive qui éclate, au jour fixé, parfois dans le dos de l'ennemi, parfois en plusieurs points simultanément. La date de sa parution est celle d'un événement historique qu'elle est seule à constituer. L'encyclopédiste est de fait membre d'une société secrète, presque d'un groupe de conspirateurs. Il creuse sous les institutions, en marge de la légalité. L'encyclopédie de Diderot a prétendu s'imprimer à Genève. Par ailleurs, une analyse conduite à partir de la psychopathologie indique parmi les manies qu'on peut rapprocher de l'activité encyclopédique la manie du collectionneur. Spirituellement, elle est plus proche des instincts de défense. Le collectionneur est un avide, qui désire passionnément la possession des objets qu'il recherche. L'instinct prédateur se manifeste jusque chez le chasseur de fait qu'est l'érudit. Le collectionneur trouve son plaisir fondamental à faire des battues pour dénicher son gibier spécifique. Or, cette régression de l'agressivité vers l'instinct prédateur détache du monde humain le collectionneur, qui substitue à la société des personnes un groupe d'objets valorisés. Le vrai collectionneur est un indifférent. On peut donc interpréter la passion du collectionneur, et en un sens celle de l'érudit, comme une névrose d'échec. Or, ce fétichisme de l'objet possédé ne se trouve pas chez l'encyclopédiste. Il a conservé l'usage de la relation sociale. Il est chasseur de faits ou d'idées, le plus souvent de techniques,
non pour les conserver mais pour les porter à la communauté de ses amis, à l'équipe. Aussi, il cherche surtout des instruments de travail. Le travail est une activité de participation, collective, sociale. L'encyclopédiste n'écrit pas, car écrire est un acte solitaire. Il imprime, il multiplie. L'invention de l'imprimerie est capitale dans la genèse de l'esprit encyclopédique, non parce qu'elle a créé de nouvelles conditions de diffusion de la pensée, mais parce qu'elle a donné une nouvelle conscience de la communication au sujet pensant. C'est l'acte de penser lui-même qui reçoit un nouveau schématisme. S'il est vrai que, selon l'expression d'Aristote, l'âme ne pense jamais sans image. L'acte de penser doit être sous-tendu par le schématisme de la parole ou de l'écriture. L'esprit encyclopédique des anciens n'avait guère, comme moyen d'expression, que l'enseignement oral, relation d'un seul à plusieurs. C'est pour cette raison sans doute que les documents sont rares. Au contraire, il existe une parfaite adéquation entre l'imprimerie et l'esprit encyclopédique. La machine ajoute à l'acte fragile de la pensée humaine sa puissance multiplicative, elle l'universalise, le substantialise, le rend présent à l'immense société virtuelle de tous les lecteurs possibles. On peut conjecturer que si l'imprimerie était remplacée par un autre moyen d'expression, l'esprit encyclopédique serait modifié. Il importe pourtant de préciser ce point. L'imprimerie ne coïncide pas seulement avec l'esprit encyclopédique en ce qu'elle crée une plus vaste relation d'enseignement, elle stimule l'esprit encyclopédique en ce qu'il a de particulier et d'essentiel, son sens opératoire et technique. L'imprimerie, c'est la reproduction de l'écriture, symbole écrit du langage oral. Mais c'est surtout la multiplication du schéma et de la gravure. Et sur ce point l'imprimerie n'est pas le symbole d'un symbole, comme lorsqu'elle reproduit l'écriture, elle détient le seul moyen existant de représentation multipliée du geste, du mouvement, du dispositif mécanique. La parole de l'orateur s'adresse bien à des auditeurs multiples, elle multiplie les structures que sont les mots et les phrases, mais elle est impuissante à transmettre le schéma dynamique précis. L'imprimerie est l'art oratoire du schéma. Elle préfigure par la gravure l'expression cinématographique, télécinématographique ou télécinématoscopique, susceptible de donner quand elle aura été comprise, un nouvel essor à l'esprit encyclopédique. La première invention du langage encyclopédique est la pinax de Thalès, cette planche de bois découpée qui est la première figuration d'un rivage, puis vinrent les armillaires, montage cinématique représentant les mouvements des astres. Certaines horloges du Moyen Âge sont de véritables encyclopédies mouvantes enseignant l'heure, la journée, le déplacement du zodiaque, et la position des constellations. Cette pédagogie par la machine donne à l'homme le sentiment qu'il est un démiurge. Le livre est en un sens une machine à enseigner. Il est seulement une machine plus universelle, moins naïve, plus difficile à utiliser que l'horloge de Strasbourg. Cette merveille de mécanique est destinée à un peuple ignorant, qui préfère une statue à une représentation géométrique. Cette merveille d'imprimerie s'adresse au contraire à une société avide de connaître, et ne reculant pas devant l'effort intellectuel qu'exige l'abstraction. Les fichiers scientifiques modernes avec dispositifs automatiques de recherche et de lecture, comparables de loin à un central téléphonique, sont l'aboutissement des perfectionnements successifs apportés aux machines pédagogiques dont l'ancêtre est la planche de Thalès. L'encyclopédie n'est pas nécessairement un livre, et encore moins un genre littéraire. Elle n'a pris la forme d'un livre que de façon temporaire, parce que le livre est un type particulier de machine, la première que l'on ait su fabriquer en grande série et rapidement au moyen d'une autre machine, la presse à imprimer. Toutes les machines encyclopédiques nécessitent et appellent un geste humain pour les mettre en œuvre. Le contour de la pinax se suit du doigt ou du regard, denture par denture. Le livre se compulse, parce qu'il renvoie d'un article à l'autre, le fichier automatique se commande à partir d'un tableau central. Mais voir la pinax statiquement, lire l'encyclopédie imprimée dans l'ordre alphabétique,
Faire fonctionner au hasard un fichier automatique, c'est considérer de façon structurale des machines opératoires, et ne pas tenir compte de leur sens encyclopédique. Les encyclopédistes modernes sont les savants constructeurs de centres automatiques de documentation, c'est-à-dire les cybernéticiens, ces techniciens de l'information, qui travaillent par équipe et pensent en commun, poussés par leur foi en ce postulat nouveau, l'empirisme logique. Les grands courants de la philosophie française contemporaine. 1962 à 1963. Conférence donnée à l'université Stanford en France pendant l'année scolaire 1962 à 1963. Ce texte ayant été partiellement recomposé pour les compléments d'un cours de propédeutique, nous donnons pour chaque moment la version la plus complète. La philosophie ancienne était essentiellement cognitive et contemplative. La pensée classique, avec Descartes, et la philosophie des Lumières, est opératoire et constructive. La réflexion moderne, depuis le début du XIXe siècle, découvre le rôle des conditions énergétiques et des motivations. Elle est phénoménologique et se donne pour tâche une prise de conscience aboutissant à l'expression. La prise de conscience positiviste avait porté sur les principes d'explication de la nature envisagés selon les étapes de leur genèse historique. Elle avait abouti à l'expression de la condition humaine de solidarité sociale. À partir de la fin du XIXe siècle, la limitation phénoméniste et légaliste du positivisme est rejetée au profit d'un élargissement du sens du temps et du remplacement des normes explicatives et déterministes par la saisie intuitive du mouvant. Ensuite, l'existentialisme phénoménologique, critiquant la limitation individualiste du bergsonisme, se développe en humanisme élargi. Enfin, refusant la limitation interne de l'humanisme moderne, un troisième mouvement s'efforce de critiquer toute dichotomie comme dogmatique et d'unifier sous le vaste schème du développement génétique, connaissance et action, individu et société, nature et homme. L'Antiquité, formalisant le domaine cognitif à partir des schèmes opposés de la perception à distance ou par contact, avait donné naissance à une philosophie des structures, soit à l'échelon suprahumain des formes archétypales de l'idéalisme platonicien, soit à l'échelon infrahumain des molécules matérielles des épicuriens, soit enfin, grâce au schème illémorphique d'Aristote, à tous les niveaux de l'individuation. L'époque classique, développant méthodiquement la capacité opératoire et constructive, le pouvoir d'agir et de déduire, découvre la plénitude de la substance mais échoue devant le problème de la communication des substances, et retourne pour le résoudre aux doctrines de l'Antiquité. C'est cet échec de la métaphysique que le criticisme de Kant, aboutissant au relativisme, considère comme une limite infranchissable. Or, le positivisme, acceptant la limitation relativiste, redécouvre pourtant, dans la dimension temporelle de la genèse du savoir et des principes d'explication, un sens qui s'élargit en compréhension de la condition de solidarité interhumaine et complète le savoir objectif en fondant la sociologie. Les différents courants de la philosophie contemporaine en France sont en réalité les étapes successives d'un affranchissement des contraintes du relativisme, surtout par un approfondissement du sens du temps. Le temps continu du moi profond et de l'élan vital chez Bergson. Bergson rejette le temps historique épistémologique, progressif mais discontinu, du positivisme, et le remplace par la durée individuelle, atteinte par approfondissement grâce à un violent effort de torsion sur soi-même, au terme duquel est le mouvant, le qualitatif, le continu, l'hétérogène. L'unité et la liberté du moi profond permettent l'intuition exceptionnelle de l'élan vital, modèle de la connaissance métaphysique, qui est aussi participation. L'intuition du mouvant se développe en cosmologie de l'évolution créatrice et en axiologie de la morale et de la religion ouverte. La philosophie devrait être un effort pour dépasser la condition humaine. Cette condition humaine est celle de la vie quotidienne, des nécessités pratiques pour lesquelles l'intelligence, fille de l'homo faber, met en œuvre ces concepts, qui ne peuvent saisir que l'espace,
la matérialité, et qui sont utiles pour la vie en société. La philosophie la dépasse pour s'élever jusqu'à un point de l'âme d'où part une exigence de création, émotion unique, ébranlement ou élan reçu du fond même des choses. Avant la guerre de 1914, la continuité sans crise du temps historique vécu, au-dessous des événements quotidiens, se reflète dans la découverte d'une dimension verticale d'approfondissement qui révèle le moi profond, la durée pure, la mémoire pure, la liberté de l'individu dans le désintéressement, le primat de l'intuition du mouvant sur le discours conceptuel adéquat à la manipulation des solides, œuvre de l'intelligence. Le bergsonisme est d'abord, dans l'essai sur les données immédiates de la conscience 1889, un franchissement des limites de l'observation objective du positivisme, interdisant l'introspection, et une critique de cette phénoménologie de la science qu'est le positivisme. En même temps, le bergsonisme marque un retour du social à l'individuel, du quantitatif au qualitatif. Ce nouvel instrument, l'intuition, permet à Bergson de retrouver dans Matière et mémoire, Essai sur la relation du corps à l'esprit, 1897, les thèmes principaux du dualisme substantialiste de la philosophie classique, au moyen de la notion d'instrument appliqué au corps. Puis, en 1906, dans l'évolution créatrice, l'intuition de la durée pure du moi profond s'élargit en saisie de l'élan vital spécifique, et enfin en découverte d'un sens cosmique du devenir, la vie étant comme un courant lancé à travers la matière. Ici, le substantialisme est dépassé, car remontant à l'origine même de ce courant, l'intuition saisit, par participation, un centre de jaillissement comparable à la natura naturans de Spinoza. La matière n'est plus alors une substance étrangère à la vie, elle est la retombée de l'élan originel. C'est par la participation à ce mouvement cosmique que l'homme est motivé. Plus tard, avec les deux sources de la morale et de la religion, 1932, Bergson retourne à un schème dualisant, qui marque les limites internes du bergsonisme devant la vie quotidienne et collective, non exceptionnelle, engagée. Édouard Leroy, Raymond Ruillet, l'inspiration de Bergson se prolonge en philosophie religieuse chez Leroy et en psychobiologie compréhensive chez Ruillet. Leroy oriente dans le sens d'une philosophie religieuse cette exigence de réalisation ascendante car elle est une exigence de création, qui nous communique impulsion et mouvement, parfois même à notre insu et contre nos intuitions apparentes. De cette exigence prophétique, inspiratrice, il faut dire qu'elle nous crée, car c'est de lui obéir qui nous fait hommes. Ruillet voit dans la vie une conscience-force qui est d'origine spirituelle. Il veut remplacer la biologie et la psychologie explicative par une psychobiologie compréhensive. La personne est l'être où tout ce qui est phénomène biologique ou psychologique est dominé par la prise de conscience de l'unité du monde des valeurs et par la position du « je » en face de cette totalité du monde. La personnalité est une conquête difficile et toujours précaire, et qui n'est pas réalisée à tout moment par tous les hommes. Pour cesser d'être une personne, il suffit de nous endormir. La conscience est la perception des essences et des valeurs par l'individu. Cette conscience-force est d'origine spirituelle. L'acte de conscience se transforme spontanément en être mnémique, dont le statut est tout à fait analogue à celui des essences et des valeurs, au-delà des existants, en dehors du plan spéchio-temporel. Le dualisme axiologique auquel aboutit la découverte d'une dimension verticale se retrouve dans plusieurs courants de pensée contemporains du bergsonisme mais plus classiques et généralement indépendants de principes vitalistes. Ce sont Maurice Blondel, Henri Duméry, La philosophie de l'action, qui, avec Blondel, l'action, essaie d'une critique de la vie et d'une science de la pratique, 1893, légitime, sur le plan philosophique, l'hypothèse du surnaturel comme seul capable de conférer à l'action sa plénitude. L'action est la synthèse du vouloir, du connaître et de l'être, englobant non seulement la science, l'art et la morale, mais aussi la religion.
Cette recherche du transcendant refuse toute limitation de l'effort humain, de la curiosité philosophique, des aspirations spirituelles, s'opposant par là à l'agnosticisme issu du positivisme relativiste. La philosophie de l'action se prolonge chez Duméry par une étude phénoménologique de l'intentionnalité religieuse, qui est la visée par excellence, celle qui ne consent pas à se borner ici ou là, mais qui, de droit, porte à l'infini. L'intentionnalité religieuse vise à l'absolu. Elle récapitule les intentionnalités intermédiaires et elle les dépasse pour rejoindre le sommet. Le christianisme est transcendant à l'ordre même du mythe. Toutes les valeurs sont, à des degrés divers, des médiations de l'absolu, mais elles sont asserriées selon des plans différents, selon un ordre ordinant qui hiérarchise des intentionnalités distinctes et graduées. Louis Lavelle, René Le Sen, Jean Guitton, La philosophie de l'esprit, avec Lavelle, recherche l'être comme intériorité, acte sans passivité. Lavelle définit l'être comme un acte sans passivité, un dedans qui est en deçà de toutes les apparences qui le manifestent et avec lequel notre conscience ne cesse de nous faire communiquer un en soi, une intériorité pure. Lavelle refuse la philosophie de Protagoras qui fait de l'homme la mesure de toute chose. Il accepte celle de Platon et de Milgrange. Le Sen approfondit le sens de la vie morale, découvrant la sublimité du je, qui imprègne la personnalité, et qui, en tant que déterminant, reste indépendant de sa propre détermination, la déborde dans un halo existentiel qui permet de distinguer le pensant du pensé. La sublimité du je se retrouve dans toutes les parties de l'expérience, en mathématiques, en physique, dans la vie pratique. Guitton s'oppose vivement au panthéisme, au nom d'une métaphysique spiritualiste et religieuse, dont le centre est le problème du temps, lieu de la croissance spirituelle. Jacques Maritain, Étienne Gilson, le néo-thomisme, avec Maritain, attaque le bergsonisme comme étant la plus audacieuse tentative de nihilisme intellectuel en 1913, mais se dirige pourtant vers une philosophie concrète de l'existence, grâce à une intuition qui est un fait premier donnant la surintelligibilité de l'existence. Gilson définit comme principe de la métaphysique un donné, la notion première d'être, dont nous prenons une expérience intellectuelle. Léon Brunswick, Pierre Lachaise-Rey, une autre résistance importante au courant bergsonien à l'opposé du néo-thomisme, est celle qui vient des représentants de la philosophie directement issue de Kant, l'idéalisme contemporain, représenté par Brunswick, puis par Lachaise-Rey. Cet idéalisme critique et réflexif est un spiritualisme du cogito, qui affirme le primat de la pensée, Brunswick, la modalité du jugement, 1897, et maintient la valeur d'une conscience essentiellement intellectuelle. Cependant, l'importance de la dimension temporelle, le caractère souple et vivant de l'intelligence apparaît dans les âges de l'intelligence, 1934. L'idéalisme de Brunswick découvre dans le cogito de Descartes le principe d'un spiritualisme moderne de la conscience, appuyé sur le primat de la pensée, non sur celui de l'idée. Ce spiritualisme se précise avec la doctrine kantienne du moi transcendantal, qui place dans l'homme lui-même, dans l'unité originaire de la conscience, le foyer de la certitude scientifique. La philosophie de l'esprit, prolongeant l'enseignement socratique, est une philosophie de la thèse par opposition au rythme d'antithèse et au rythme de synthèse de Platon, de l'affirmation du moi, prenant conscience de lui-même dans le jugement. La conscience est une capacité de créer des valeurs de vérité ou de justice, capacité pour l'esprit de s'élever, de se dépasser. Ce progrès de la conscience ne doit pas être projeté dans l'imagination de la transcendance. Il a pour corollaire le bénéfice pratique de nous mettre directement en face de notre condition. À partir de Brunswick, la logique se double d'une épistémologie qui, avec Bachelard, se pénètre de contenus psychologiques concrets, et, avec Piaget, devient directement une épistémologie génétique. Lachaise réanalyse les facteurs transcendantaux de réalisation interne du jugement.
La conscience du jugement est conscience de la puissance de juger, elle est antérieure au jugement, a priori relativement à chaque jugement déterminé, le sujet prend son point d'appui sur lui-même. L'Éternel n'est pas derrière nous, il est entièrement à notre disposition à tous les moments de notre existence et il renaît, pour ainsi dire, avec chacun de ces moments, car il est nous et nous sommes lui. 2. Le temps existentiel. Existentialisme et phénoménologie. L'intuition du mouvant, le progrès de la conscience dans la philosophie occidentale, les différents aspects de la philosophie de l'action ou de la philosophie de l'esprit correspondent à un statut de la pensée philosophique assez indépendant de l'actualité, de l'ensemble du réel vécu. Le positivisme, issu du criticisme, exprimait en une certaine mesure le bouleversement révolutionnaire, le changement radical des cadres sociaux, des habitudes vitales, des normes du jugement. Cette phénoménologie de la science était liée à un aspect critique du temps historique, correspondant à la crise des fondements du savoir. La longue paix civique et militaire qui dure de 1871 à 1914 s'exprime dans le développement harmonieux du bergsonisme dont l'assurance optimiste se reflète dans les différentes modalités de la pensée qui furent ses contemporaines. Le mouvement surréaliste, mais après 1918, en dehors de l'université, parfois même en dehors de la philosophie proprement dite, se manifestent des tendances contenant le germe d'une philosophie nouvelle. Le mouvement surréaliste, qui affecte la littérature, les beaux-arts et le cinéma, contient une vision du monde et de l'homme qui est en marge du mouvement philosophique de l'époque bergsonienne. L'engagement de plusieurs surréalistes militants dans la Révolution espagnole, leurs attaques contre toutes les formes de pensée officielle, l'accueil qu'ils firent à la psychanalyse de Freud comme pouvoir d'analyse des situations dans leur sens profond et de découverte des symboles dans le quotidien, tous ces aspects montrent que le surréalisme a ouvert la voie à une analyse directe et concrète, à une expression des situations. La carrière intellectuelle de Georges Bataille est significative de cet éloignement premier de toute requête de transcendance. L'art surréaliste n'est pas seulement descriptif ou contemplatif. L'artiste fait partie de la situation, il fait partie de l'œuvre d'art qui est ainsi un réel au-dessus de la simple objectivité, un surréel. Bachelard a joué ici le rôle d'un médiateur philosophique, transformant la psychanalyse en une méthode pour saisir le vrai sens des situations de l'existence humaine, la psychanalyse du feu, 1937, Lautréamont, 1939, et développer une phénoménologie de l'âme. Gabriel Marcel, par ailleurs, à mi-chemin entre la littérature et la philosophie, Gabriel Marcel, auteur de pièces de théâtre, critique dramatique, grand voyageur, mais non pas universitaire de métier, rédige, de 1913 à 1922, son journal métaphysique, publié en 1927. Sa pensée quitte l'idéalisme pour aller vers une philosophie concrète du mystère ontologique. L'être est mystère et non pas seulement problème, l'existence se confond, à la limite, avec l'être dans son authenticité. Jean Wall, en 1930, consacre au journal Métaphysique un article paru dans la revue de Métaphysique en janvier 1930. En 1938, il publie les études kierkegaardiennes qui font connaître en France Kierkegaard, Heidegger et Jaspers. Il précise une méthode négative. Nous ne pouvons parler qu'indirectement de l'existence, en montrant ce qui n'est pas l'existence. Sa philosophie de l'extrême subjectivité s'inspire de Novalis et de Hölderlin autant que de Heidegger. Wall rattache la métaphysique à la philosophie de l'existence parce que la métaphysique est liée à l'être et au tout non comme idée mais comme sentiment. Les questions métaphysiques sont celles où celui qui questionne est inclus dans la réponse. Les questions métaphysiques sont liées au monde parce qu'elles sont liées à nous qui sommes liés au monde. Si la métaphysique cherche l'au-delà, c'est parce que le sentiment est tendance vers ce qui le comble, vers l'autre que lui. Et ce qui est au-delà est aussi ce qui est en deçà. La métaphysique est hypophysique. Elle est aussi physique,
au sens où la physie est le principe de croissance des choses. Transcendant doit se dire de l'esprit humain qui, s'il reste dans l'immanence, n'est pas tout l'humain dans sa hauteur. S'il fige la transcendance, il la perd. Mais, s'il la laisse fuir, et c'est ce qui arrive presque forcément s'il ne la fige pas, il se perd. C'est l'enseignement de Jaspers, comme de Van Gogh et de Rimbaud, selon Wall. Emmanuel Mounier, Maurice Nedontchel, Jean Lacroix, le personnalisme, avec Mounier, qui fonde en 1932 la revue Esprit avec Nedontchel, et avec Jean Lacroix, ouvre la recherche éthique sur la relation à autrui, et approfondit l'intuition de la réciprocité. Dans le personnalisme se manifeste déjà quelque chose de phénoménologique, par le refus de l'isolement individuel comme condition de l'authenticité, et par le sentiment de la nécessité d'un engagement. Maurice Merleau-Ponty avec Merleau-Ponty, la phénoménologie apparaît comme le développement d'un positivisme phénoménologique qui fonde le possible sur le réel, en suivant la voie montrée par Husserl. La philosophie n'est ni explication, ni analyse réflexive, elle est description des structures de la pensée et de l'action et se confond avec l'effort de la conscience pour saisir le sens du monde ou de l'histoire à l'état naissant. La phénoménologie est l'étude des essences permettant de replacer les essences dans l'existence, car l'homme et le monde ne peuvent être compris autrement qu'à partir de leur facticité. Le monde est toujours déjà là avant la réflexion, comme une présence inaliénable. L'effort de la phénoménologie veut retrouver ce contact naïf avec le monde pour lui donner enfin un statut philosophique. La philosophie tend à devenir à la fois une science exacte et un compte-rendu de l'espace, du temps, du monde vécu. On comprend ainsi pourquoi la phénoménologie se laisse pratiquer et reconnaître comme manière et comme style et comme elle existe comme mouvement, avant d'être parvenue à une entière conscience philosophique. La phénoménologie, qui n'est accessible qu'à une méthode phénoménologique, est en route chez Hegel, Kierkegaard, Marx, Nietzsche, Freud, et non pas seulement chez Husserl et Heidegger. La phénoménologie est restée longtemps à l'état de commencement, de problème et de vœu, le réel est à décrire, et non pas à construire et à constituer. Cette exigence d'une description pure exclut aussi bien le procédé de l'analyse réflexive que celui de l'explication scientifique. Le monde n'est pas un objet, mais le champ, le milieu naturel de toutes les pensées et de toutes les perceptions explicites. L'homme est au monde, c'est dans un monde qu'il se connaît, il est un sujet voué au monde. Merleau-Ponty emprunte à Goldstein la notion d'une structure organique de totalité, condensant en unité le souvenir de l'être parménidien et le principe de la gestalthéorie, la structure du comportement, 1942, Phénoménologie de la perception, 1945. Ainsi se rejoignent l'extrême subjectivisme et l'extrême objectivisme dans la notion du monde et de la rationalité. Un sens apparaît, mais il ne doit pas être posé à part, transformé en esprit absolu ou en monde au sens réaliste. Le monde phénoménologique n'est pas l'explication d'un être préalable, mais la fondation de l'être. La philosophie n'est pas le reflet d'une vérité préalable, mais, comme l'art, la réalisation d'une vérité. La réduction phénoménologique n'est pas un retour à la conscience transcendantale. Le plus grand enseignement de la réduction est l'impossibilité de la réduction complète. Nos réflexions prennent place dans le flux temporel qu'elles cherchent à capter. Il n'y a pas de pensée qui embrasse toute notre pensée. Le philosophe est un commençant perpétuel, qui reconnaît l'In der Welt sein de Heidegger, et ne cherche pas à dissiper par quelque solution le mystère qui définit le monde et la raison. L'homme prend en main son sort et devient responsable de son histoire par la réflexion, ou par la décision où il engage sa vie. Dans les deux cas il s'agit d'un acte violent qui se vérifie en s'exerçant. C'est parce que la philosophie ne fait qu'un avec l'effort de la pensée moderne que Merleau-Ponty, après s'être associé au mouvement de la revue Esprit, fonda, en 1945, avec Sartre et Simone de Beauvoir le Temps moderne, et collabora au journal L'Express. Jean-Paul Sartre avait publié, avant la Seconde Guerre mondiale,
L'imagination, 1936, la nausée, 1938, esquisse d'une théorie des émotions, 1939, puis l'imaginaire, 1940. Son ouvrage L'être et le néant, 1943, marque une date importante de l'histoire de la philosophie contemporaine. Celle de l'émergence de la philosophie existentielle, doublée, chez la jeune génération, d'un grand enthousiasme pour la philosophie, qui apparaît comme le seul type de pensée non traditionnelle, capable d'authenticité. Sartre développe une éthique humaniste fondée sur une ontologie phénoménologique dérivée de l'existentialisme de Heidegger. L'être d'un existant, c'est précisément ce qu'il apparaît. L'homme est libre d'une liberté totale parce qu'il n'a pas d'essence, de nature donnée et préétablie. Il est ce qu'il se fait, ce qu'il choisit d'être. Il apparaît avant tout comme un pour soi, comme une conscience capable de néantiser l'en-soi. En 1945, Sartre fonda avec Merleau-Ponty et Simone de Beauvoir la revue Les Temps modernes. Cependant, bien que l'étude de la réalité humaine doive commencer par le cogito, il faut éviter le recours à la conscience dans la description du dessin, et le montrer immédiatement comme souci, comme s'échappant à soi dans le projet de soi vers les possibilités qu'il est, comme le projet de soi hors de soi. Le pour soi se détermine perpétuellement lui-même à n'être pas l'en soi. La principale différence qui existe entre l'existentialisme de Sartre et la doctrine phénoménologique de Merleau-Ponty consiste dans la manière dont la relation au monde est pensée. La phénoménologie n'est pas exclusivement éthique et humaniste. Elle fait du monde un milieu, un champ de comportement, selon la visée de la théorie de la forme. Parce que nous sommes au monde, nous sommes condamnés au sens, et nous ne pouvons rien faire ni rien dire qui ne prenne un nom dans l'histoire. Ce fait d'être condamné au sens est du même ordre que la totalité organismique de Goldstein, comparée à l'un parménidien sans fissure, sans plissement, par conséquent aussi sans négativité. Le fait de notre existence, le dessein de notre existence, c'est la facticité du monde, la Weltlichkeit der Welt. Cette facticité est la thèse constante de la vie, elle fait que le monde est non pas ce que je pense, mais ce que je vis, en étant ouvert au monde, en communiquant avec lui sans le posséder, parce qu'il est inépuisable, il y a le monde. Notre existence a besoin du champ de l'idéalité pour connaître et conquérir sa facticité. Chez Sartre au contraire, l'homme est, de trop, dans un univers qui n'est pas fait pour lui. Ce qui est apparition sur le fond d'une totalité chez Sartre, c'est le manque. L'existant et le manquant sont d'un même coup saisis et dépassés dans l'unité d'une même totalité. Et ce qui se constitue soi-même comme manque ne peut le faire qu'en se dépassant vers une grande forme désagrégée. Tout ce qui manque, manque à, pour. Et ce qui est donné dans l'unité d'un surgissement primitif, c'est le pour, conçu comme n'étant pas encore ou n'étant plus, absence vers laquelle se dépasse ou est dépassé l'existant tronqué qui se constitue par là même comme tronqué. La valeur n'est pas posée par le pour soi, elle lui est consubstantielle. Elle est l'être qu'il a à être en tant qu'il est fondement de son néant d'être. La valeur n'exerce pas sur le pour soi une attraction de fait, comme le premier moteur d'Aristote. Ainsi, la réalité humaine au sens large enveloppe le pour soi et la valeur. La valeur, vécue comme le sens concret de ce manque qui fait mon être présent, est dévoilée par la conscience réflexive, qui est ainsi conscience morale. Cette attitude humaniste et cette importance du rôle joué par le manque en l'homme conduit au primat de la recherche éthique. Très tôt, Sartre a refusé une étude objectiviste de l'homme, critiquant âprement les sciences humaines, et particulièrement la psychologie objective, dans l'esquisse d'une théorie des émotions. Il s'est porté courageusement vers l'étude des valeurs éthiques, civiques, politiques, où il fait preuve d'un rare pouvoir d'analyse et de réduction des mythes. Paul Ricoeur s'éloigne, comme Sartre, de l'un parménidien en acceptant que l'homme n'est intelligible que par participation à une certaine idée négative du néant. Mais la description des actes néantisants, absence, refus, doute, angoisse,
l'opposition d'un pour soi néantisant à un en soi réifié, tout en rendant compte de la promotion de l'homme comme non-chose, méconnaissent l'affirmation originaire, l'effort pour exister, identique à l'essence actuelle, laquelle est tout entière puissance de poser. Cet être, qui est affirmation, ne doit pas être repoussé comme du devenu et du mort, de l'ayant été jouissant. Aussi, Ricoeur n'accepte pas de laisser perdre, au cours de cette marche triomphale de la négation, de Hegel à Sartre, le rapport vrai de la négation à la puissance d'affirmation qui nous constitue. C'est de cette affirmation que la négation existentielle est la négation. Ricoeur s'interroge sur l'origine de la négation, et pense qu'il faut sans doute renoncer à unifier l'origine de la négation, mais que l'épreuve de finitude est une des racines de la négation. La non-nécessité d'exister est vécue sur le mode affectif de la tristesse. La négation existentielle est d'abord, en allant de l'extérieur vers l'intérieur, différence de moi à l'autre, puis différence de moi à moi, entre l'exigence d'une destinée et sa contingence, enfin tristesse du fini. Il faut admettre comme un fait primitif que certains sentiments ont de l'affinité pour la négation dans le discours, parce qu'ils sont négatifs. La négation parlée exhibe du négatif inscrit plus bas que tout discours, négatif que Spinoza nomme tristesse, et qu'exalte la souffrance sous toutes ses formes. L'homme est un mixte d'affirmation et de négation, la joie du oui dans la tristesse du fini. La synthèse fragile de l'homme est le devenir d'une opposition entre l'affirmation originaire et la différence existentielle. Le mixte reste une tâche, la médiation se cherche à travers les variétés de médiété, conciliation pratique entre les diverses formes dissociées de l'agir. L'œuvre est faite dans l'unité du sens et de la matière, de la valeur et du travail. En lui-même et pour lui-même, l'homme demeure déchirement. Le sentiment, qui est conflit, révèle l'homme comme conflit originaire, il manifeste que la médiation ou l'imitation est seulement intentionnelle. La guerre et la défaite, puis l'occupation, la résistance, la déportation, les persécutions et la propagande des différents gouvernements ou groupes de pression ont appris qu'aucune théorie toute faite, aucun code, aucune théologie, marxiste ou chrétienne, ne sont au niveau des situations de l'existence, ne sont authentiques. Pour ceux qui avaient 20 ans en 1944, la philosophie existentielle apparaît comme la seule pensée qui n'est pas un jeu, une convention, et qui répond directement à l'attente d'une génération qui a souffert et qui a eu le sentiment d'avoir été dupée par des mythologies variées, par de purs discours académiques ou de belles architectures universitaires. La sérénité de l'approfondissement individuel, le désintéressement de la contemplation esthétique, le non-engagement de la philosophie de l'action, de la philosophie de l'esprit, de l'idéalisme contemporain conduisent la jeunesse qui a souffert du froid, de la faim, qui a éprouvé la peur, qui a été déportée et torturée, à exiger autre chose que le plaisir de l'intuition du mouvant ou le contentement du progrès de la conscience dans la philosophie occidentale. La philosophie existentielle est non scolaire. Elle est directement saisie par une génération qui a interrompu ses études et qui les reprend après être devenue vitalement adulte dans les épreuves, après avoir condensé de l'expérience humaine en des situations extrêmes, exceptionnelles, et pourtant collectives, éminemment participables, comme la détention, les camps, la peur de la mort, la faim. La philosophie existentielle peut être considérée comme une philosophie d'urgence permettant de saisir la réalité humaine dans la crise de la Seconde Guerre mondiale. Elle n'est pas faite pour résoudre des problèmes, car pour résoudre des problèmes il faut d'abord les poser, ce qui exige que l'on se mette à distance de la situation étudiée, au lieu d'être engagé, englué, dans cette situation. Le philosophe ne peut poser des problèmes que s'il jouit d'un statut social d'indépendance, d'un habeas corpus permettant le désintéressement. Les valeurs antithétiques et symétriques du vrai et du faux sont supplantées par celles de l'authentique et de l'inauthentique. Au sein d'une situation, l'homme doit prendre conscience d'un sens et non pas chercher à dégager une vérité logique, abstraite.
C'est l'existence dans son authenticité ou son inauthenticité, non le discours sur les essences, en sa vérité ou sa fausseté, qui importe. La philosophie existentielle opère la prise de conscience d'un sens. 3. Le temps historique et génétique. L'existentialisme humaniste répondait à une urgence théorique et pratique. Penser la réalité de l'expérience humaine malgré la crise de la Seconde Guerre mondiale, et à l'intérieur de cette crise elle-même, c'est la limitation humaniste qui donne à l'existentialisme sa force, son pouvoir de pénétration, son caractère intense de pensée d'urgence. Mais lorsque le déroulement de l'histoire devient plus continu, cette pensée d'urgence se trouve malgré elle amenée à étudier des problèmes au lieu de se livrer à une analyse indéfinie de la réalité humaine, c'est-à-dire de ce qui se laisse poser comme situation. Le bergsonisme avait réussi à vaincre les limites du scientisme et à donner une dimension de réalité à l'écoulement du temps de l'être individuel. Mais cette intuition de la durée continue a elle-même ses limites. Elle ne permet pas de saisir le temps collectif et dramatique de l'attente de la mort, de l'angoisse, du choix qui engage. Elle correspond au désintéressement, non à la situation vécue. À son tour, l'existentialisme a ses limites. Il sépare l'homme de la nature, la rejette dans la catégorie de l'en-soi, devant des réalités humaines partiellement opaques mais pourtant consistantes, comme les différences ethniques, qui ne sont pas des essences, mais qui sont plus durables pourtant que les situations. L'existentialisme est contenu dans une analyse éthique, alors que le recours à un savoir historique ne portant pas seulement sur l'homme, et à une étude sociologique ou économique faisant intervenir des schèmes objectifs, devient inévitable. C'est par l'intermédiaire du temps que les limites de l'existentialisme apparaissent comme franchissables, non plus du temps continu du moi profond qui conserve et préserve comme une mémoire absolue indépendante de la matérialité, mais du temps historique en lequel s'opère une genèse, qui a un sens, et va même jusqu'à révéler le sens du monde. Après le pur humanisme correspondant à l'urgence des années 1943 à 1945, capable de donner des dimensions significatives à ces « années zéro » de la pensée réflexive dilatant le présent envahissant de la situation en univers complet et omniprésent, un temps de nouveau historique, à la fois continu et discontinu, apparaît et sert de fond à la pensée. Dans la situation de la défaite ou de l'occupation, il n'était pas possible de ne pas être engagé, englué. Par contre dans la guerre d'Indochine ou dans la guerre d'Algérie, qui sont à la fois près et loin, il n'est pas possible d'être complètement enveloppé, il n'est pas possible non plus d'avoir à l'égard de ces conflits en devenir une attitude d'indifférence contemplative ou objectivisante. Les conflits continuent à exister, mais ils sont à mi-distance, et ne permettent pas un véritable engagement. Ils sont subis plus qu'agis, donnent mauvaise conscience, et n'ont pas, profondément en eux-mêmes, de sens. Ils ont bien un sens, mais pour les autres, pour les peuples qui opèrent la genèse constructrice de leur nation. Il n'est plus possible d'être complètement à l'intérieur de la situation, et une position partiellement problématique apparaît à nouveau, entraînant avec elle une nécessité nouvelle d'objectivité dans l'analyse des situations humaines. La médiation adéquate consiste à voir ce déroulement et à y participer à travers une information éclairée par toutes les sciences de l'homme, histoire, anthropologie, ethnologie, géographie humaine et économique. Un mouvement se fait jour vers une connaissance interdisciplinaire de l'homme dans le temps et dans le monde naturel qui est un mixte d'objectivité et de subjectivité. La pluralité des éléments du faisceau des conditions objectives laisse la place d'une action efficace et d'un choix intelligent, mais la pure subjectivité est exclue comme mythique et sans efficacité. La science sociologique, ethnologique, biologique, historique, géographique, reprend la place qu'elle avait perdue depuis la fin du XIXe siècle. Et les techniques apparaissent pour la première fois comme liées de façon pure, c'est-à-dire non utilitaires, à la place qu'un groupe humain occupe parmi les autres. Elles n'interviennent plus seulement comme moyen,
mais comme expression directe et manifestation d'être, comme dimension d'existence collective, depuis la première fusée orbitale de 1957. Pierre Teilhard de Chardin, ce souci de convergence interdisciplinaire dans la position d'un avenir échelonné trouve son image la plus complète, la plus représentative, chez Teilhard de Chardin, qui est de nos jours pour le mouvement de pensée philosophique ce que furent Bergson et Sartre. Teilhard de Chardin réintroduit à l'époque contemporaine l'intuition évolutionniste d'origine lamarckienne qui animait la doctrine bergsonienne de l'élan vital, en la purifiant et en l'universalisant grâce à la découverte d'une dimension verticale, biosphère, noosphère, point oméga. Le temps génétique de l'hominisation, ou anthropogénèse, continue à être actif. La grande force de l'évolution se reconnaît dans l'association de l'arrangement technique et de la centration psychique. L'évolution se continue par la socialisation humaine. Les deux postulats de base sont celui du primat de la vie dans l'univers et celui du primat de la réflexion dans la vie. Au-delà de l'hominisation élémentaire culminant dans chaque individu, il se développe réellement au-dessus de nous une autre hominisation, collective celle-là, avec les mêmes propriétés psychobiologiques que celles qu'avait dégagées le pas individuel de la réflexion. Pouvoir d'invention, capacité d'attraction ou répulsion, enfin exigence d'irréversible. La philosophie de Teilhard de Chardin dépasse le personnalisme. Le groupe zoologique humain ne dérive pas biologiquement, par individualisme déchaîné, vers un état de granulation croissante. Pour la floraison des individualités d'élite, l'évolution tend vers l'unification réelle des êtres. Le succès des œuvres de Teilhard de Chardin, depuis la publication du Phénomène humain, 1955, est considérable, particulièrement auprès de la jeune génération. Un monitum des autorités romaines, juin 1962, n'empêche pas la diffusion du dernier volume actuellement publié, L'énergie humaine, 1962. Un grand nombre des valeurs que l'existentialisme avait niées se trouvent réintroduites dans l'œuvre de Teilhard de Chardin. Cependant, sa pensée n'est nullement un retour au bergsonisme, car l'évolution n'est pas saisie comme un mouvement orienté vers la production de personnes, d'individualités d'élite exceptionnelles, fin absolue. L'évolution ne s'arrête pas à la personne, elle continue dans le social, dans le collectif, à travers le pouvoir de découverte, de production, de développement des techniques, le temps bergsonien continu est mémoire, conservation d'un intemporel qui a les couleurs du passé dans sa pureté ontologique et presque substantielle. L'élan vital lui-même est rapporté à un centre de jaillissement d'où proviendraient des mondes. La philosophie restait fort de torsion sur soi-même. Pour Teilhard de Chardin, le mouvement de l'évolution n'est pas seulement un mouvement. Elle est création, elle ne provient pas de la création, et ne se borne pas à l'exprimer. Autrement dit, elle ne doit pas être rapportée à un passé majestueux et perpétuellement antérieur qui fait perdre sens à l'actuel et à l'avenir. Jean Hippolyte, selon Hippolyte, c'est dans la recherche du sens de l'histoire qui n'implique pas recours à une transcendance verticale que les différents courants éthiques ou éthico-politiques de pensée peuvent s'affronter. Christianisme, marxisme, existentialisme. Sa préoccupation majeure est de continuer l'effort de la pensée existentialiste en échappant à toutes les théologies, qu'elles soient marxistes ou chrétiennes, et de ramener l'attention philosophique vers l'examen du concret des situations humaines actuelles. Hippolyte, renonçant à la recherche d'une transcendance verticale tendant à référer l'existence humaine à autre chose qu'elle-même, donne pour tâche à la philosophie d'approfondir le sens de l'historicité de cette existence, et de réaliser l'élargissement de cette historicité en histoire. Le sens de l'histoire, à certains égards, nous est donné mais nous avons aussi à le constituer. Hippolyte reprend certains aspects de la doctrine de Hegel, de Marx, et la notion de projet de Husserl. La difficulté maîtresse de l'hégélianisme est la relation de la phénoménologie et de la logique, de l'anthropologie et de l'ontologie.
Après des traductions et une introduction à la philosophie de Hegel, 1948, Hippolyte a publié en 1953 Logique et existence, puis a donné une attention de plus en plus grande au développement des techniques et à cette doctrine interdisciplinaire qu'est la cybernétique, sous-tendue par la théorie de l'information. Le dernier colloque philosophique international de Royaumont, juillet 1962, a été consacré à l'étude du concept d'information dans la science contemporaine, sous la double responsabilité du comité des colloques et de l'Association internationale de cybernétique, dont la section française est présidée par le mathématicien Couffignal. Or, il est important de constater que, selon l'expression de Merleau-Ponty qui fut un des initiateurs de ce colloque, ce sont les franges de la notion d'information qui intéressaient les philosophes. Une de ces franges, étudiée par Hippolyte au cours de ce colloque, était l'implication de l'idée de hasard dans la destination du message, en relation avec une conscience absolue, comme celle que suppose Mallarmé. Au cours des entretiens, la notion de prothèse, présentée par Wiener pour interpréter le rapport de l'homme à l'objet technique, a été retenue avec un vif intérêt par les philosophes français à tendance phénoménologique. Plusieurs conférences récentes d'Hippolyte se rapportent au problème de la relation entre les machines et l'homme, particulièrement au niveau des automates et des machines destinées au traitement de l'information. On doit noter d'ailleurs l'ampleur et la généralité de ce début de conversion vers le savoir scientifique, tant dans les sciences de la nature que dans les sciences de l'homme. Chez les phénoménologues et existentialistes, le groupe Esprit a lui aussi organisé des réunions sur des sujets semblables. Gaston Berger, Henri Lefebvre, Pierre Fougerolas, par là on s'achemine aussi vers une convergence non seulement interdisciplinaire mais interthéorique. Gaston Berger définit une attitude prospective, Henri Lefebvre présente une philosophie programmatique, Pierre Fougerolas abandonne toute éschatologie historique comme utopique, au profit de prévisions probabilitaires. Ces attitudes ne sont pas sans lien avec les notions de stratégie, de tactique, de planification élaborée dans la recherche opérationnelle. C'est la catégorie de l'avenir qui devient la catégorie fondamentale de la recherche interdisciplinaire, non d'un avenir utopique ou idéal, mais d'un avenir mesuré, au sens propre du terme, c'est-à-dire dont on définit la portée, dans 5 ans, dans 7 ans, au lieu de considérer l'avenir comme une catégorie continue et indéterminée. Il y a des échelons dans l'avenir, il devient une grandeur au lieu d'être seulement un cadre, il a sa dimension, au lieu d'être ce qui permet d'échapper à tout ordre par la rêverie ou par l'attente, il est désubjectivé, il devient ce qui ordonne et non pas seulement ce par rapport à quoi l'homme ordonne. Les sciences, ou leurs réunions interdisciplinaires, sont invoquées comme des techniques pour l'avenir. Avec ce mouvement converge l'accès au niveau de pureté des techniques majeures comme celle des communications et de l'astronautique, 1957. Une interprétation purement instrumentale des techniques comme celle de Heidegger dans la notion d'ustensile est désormais impossible. Les techniques sont des dimensions du monde humain, et pas seulement des moyens en vue d'une fin qui serait définie avant la réalisation technique, comme une forme sans matière. Par là, les schèmes techniques, en raison de cette pureté, se trouvent directement intégrables à la culture et se montrent utilisables dans la pensée philosophique. Communication sur l'amplification dans les processus d'information au dernier colloque de Royaumont. Parenthèse fermante. Les grandes directions de recherche des sciences humaines en France. 1962 à 1963. Conférence faite à l'Université de Stanford en France, à Tours. Historiquement, on peut distinguer 3 périodes. Celle de la naissance des sciences humaines avec le positivisme d'Auguste Comte, celle de la critique du positivisme sous l'influence du spiritualisme, enfin celle du primat des méthodes et des techniques, laissant à l'arrière-plan les préoccupations théoriques fondamentales. Ces 3 périodes sont comparables à celles que l'on note dans le développement de tous les types de savoir. La découverte d'un nouveau domaine de connaissances objectives ouvre d'abord un champ libre à de nombreuses explorations, observations, enquêtes. Ensuite,
Cette masse de documents pose le problème de l'explication, selon les principes d'intelligibilité en usage dans les autres sciences déjà constituées, celle de la nature, explication positive. Mais cette recherche unifiante d'une explication positive n'arrive pas à assimiler complètement le domaine humain à celui des sciences de la nature, alors surgit, en réaction contre le positivisme et en liaison avec des influences étrangères, surtout allemandes, un courant spiritualiste qui refuse de rattacher les sciences humaines aux sciences de la nature et met à l'épreuve les postulats métaphysiques de ses recherches. Cette période de discussion doctrinale et d'examen critique des systèmes d'explication ou d'interprétation comporte d'importants échanges entre la pensée philosophique et les sciences humaines. Elle s'étend de 1880 à 1918. Après 1918, philosophie et sciences de l'homme se séparent à nouveau, et les sciences humaines acquièrent une indépendance qui leur permet de se développer, chacune pour son propre compte, par un perfectionnement progressif de leurs méthodes et de leurs techniques, surtout au niveau des procédés statistiques. En chacune des sciences humaines, méthodologiquement, la recherche pratique s'oppose à l'intention théorique. La pratique, vigeant l'action, la décision, s'adresse à des catégories de classification discontinues, au moyen d'une critériologie, d'une typologie permettant le choix et la hiérarchisation, aux besoins selon des symboles qualitatifs, empiriquement découverts. Au contraire, l'intention théorique, scientifique, recherche d'abord la mesure, selon un échelonnement continu et rationnel des grandeurs, permettant de dégager objectivement des corrélations. Un usage pratique, dans la perspective très prudente de recherche théorique, demande une appréciation de la prédictivité. Ainsi s'élaborent deux logiques dans chaque science humaine, l'une pratique et empirique, semi-qualitative, normative aussi, bien adaptée au travail dans un milieu et un moment défini, mais malaisément transposable, et l'autre théorique, capable de mesurer, progressant lentement par correction et précision successives, par rassemblement des différentes recherches, universalisable en droit, mais maintenue provisoirement en état d'infécondité dans les domaines les moins bien élucidés. C'est sur ce terrain méthodologique, entraînant un affrontement logique et normatif, déontologique, que se situe actuellement le débat donnant aux recherches des sciences humaines en France un visage particulier. On ne peut comprendre l'acuité de ce débat que par référence au développement des sciences humaines au cours du XIXe siècle, mais les motivations qui le sous-tendent et les valeurs qui l'engagent dépassent en portée le cadre national. Première partie. Psychologie clinique, expérimentale, génétique. Méthode clinique. La psychiatrie apporte aux psychologues, par l'intermédiaire de la typologie psychopathologique, une méthode riche en catégories normatives, incluant au premier chef la préoccupation curative. Baruch considère la conscience morale comme un des aspects les plus importants de la vie psychique de l'homme. Il fonde un type d'examen mental sur la recherche de l'acuité du jugement moral, test Tzodok, d'un mot hébreu signifiant justice et charité. Lagache, après avoir publié une importante étude sur la jalousie amoureuse, s'occupe de découvrir, à partir des catégories issues de la psychiatrie, l'unité de la psychologie. Son enseignement, à la Sorbonne, s'insère dans le cours des études de psychologie pour la licence. Madame Favé-Boutonnier, enseignant elle aussi à la Sorbonne en psychologie, met en œuvre une formation essentiellement psychanalytique, à partir d'études sur l'angoisse. Anzieux applique la psychanalyse à l'étude de l'enfant, et définit une méthode de psychodrame analytique pour les enfants. Dewey, à partir d'études sur les dérèglements de l'humeur, présente des catégories de classification applicables en psychologie. Enfin Lacan, à partir de la psychanalyse, manifeste une préoccupation existentielle intégrant à ses travaux des catégories philosophiques contemporaines, particulièrement au sujet de l'expression et du langage, communication au Congrès de Rome. Plus près de la tradition vitaliste et de la biologie, en relation avec la notion bergsonienne d'élan vital et avec les principes de Lamarck,
des psychiatres tels que Guiraud et Minkowski replacent l'homme dans l'univers et l'insèrent dans la lignée des êtres vivants, sans prendre nécessairement la conscience comme point de départ de l'étude. EY s'associe à cette tendance qui fait partir les recherches d'une description clinique et d'une classification des maladies, mais veut aboutir à une théorie générale sur l'origine et la signification des maladies mentales, comme faisait l'école allemande de Heinroth, l'école anthropologique de Morel, et plus tard celle de Magnan. Dans sa Psychiatrie générale 1950, Guiraud critique le dualisme cartésien, et veut revenir à la conception thomiste selon laquelle l'âme et le corps forment une unité substantielle. Le principe de l'unité de l'homme vivant est l'instinct vital, comparable à la hormée de Monaco. Seul un monisme à double aspect, selon Guiraud, permet de bâtir une vraie science psychiatrique pouvant se développer en psychologie, et de synthétiser les données les plus caractéristiques des théories contemporaines dans le domaine de l'anatomophysiologie, de la médecine et de la biologie générale. 2. Méthode expérimentale et intention théorique. Piron, nommé directeur du laboratoire de psychologie de la Sorbonne, en 1912, a développé en France la psychophysiologie, à partir d'études sur la perception et l'inhibition des réflexes. Il a publié en 1923 Le cerveau et la pensée, et en 1945 Les sensations, guide de vie. La physiologie des sensations s'est développée en psychophysiologie puis en neurophysiologie et électrophysiologie, principalement avec les recherches de Fessard, directeur de l'Institut Mary. Actuellement, ces recherches se prolongent à travers celles de Gastot, électroencéphalographie, de Paillard, de Bloch. Elles marquent un certain renouveau de la tendance mécaniciste. Fraisse recherche avant tout la rigueur méthodologique et professe une doctrine théorique large grâce à laquelle l'unité de la psychologie devient possible non par le choix exclusif d'une méthode mais par la convergence de plusieurs systèmes d'explication exprimant des catégories de phénomènes manifestés par la recherche gestalt, conditionnement, effet d'apprentissage, influence des facteurs de groupe dans la perception et le jugement. Ses travaux personnels portent particulièrement sur la perception du rythme et la mémorisation. Il dirige un séminaire qui est l'un des plus actifs de France et préside l'Association de psychologie scientifique de langue française, ainsi que la Société française de psychologie. L'Institut de psychologie de la Sorbonne s'occupe très particulièrement de l'introduction dans les recherches expérimentales de tous les schèmes, modèles, procédés de mesure et de contrôle que le développement des mathématiques et du calcul des probabilités met à la disposition de la psychologie. À l'École pratique des hautes études, la 6e section, qui est celle des sciences économiques et sociales, a fondé un groupe de mathématiques sociales et de statistiques sous la direction de Barbu et Guilbeault pour développer les applications des mathématiques aux sciences humaines. Le premier numéro du bulletin de ce groupe, intitulé Mathématiques et sciences humaines, vient de paraître et commence à être largement diffusé à travers toute l'université. On doit noter, en effet, que ce groupe veut prendre en main une véritable réforme pédagogique, surtout au niveau de l'année propédeutique, et cherche à faire pénétrer dans l'enseignement les méthodes et les concepts les plus techniques des sciences humaines. Dès cette année, l'Université de Paris et plusieurs universités de province ont adopté le projet d'une expérience pédagogique consistant à organiser en propédeutique, dans les facultés des lettres et sciences humaines, des cours portant sur des questions telles que la théorie des ensembles, les probabilités, l'analyse de variance, les distributions, les échantillons, la théorie des jeux. De pareilles préoccupations méthodologiques se rencontrent dans d'importants organismes de recherche tels que le Centre d'études et de recherche psychotechnique, qui étudie le plus objectivement possible non seulement les problèmes de sélection, mais aussi l'échange d'informations entre l'opérateur et le milieu dans le travail, les conditions et les causes des accidents du travail, l'organisation des communications. Faverges a précisé et adapté à l'étude du travail le langage des communications et la mesure de l'information dans l'apprentissage.
Le Platt développe en ce moment une série de recherches sur les accidents, selon une méthode rigoureusement objective. Enfin, l'Institut national d'études du travail et d'orientation professionnelle, fondé par Pierron, développé par Madame Chauffard et Reuchlin, apporte la préoccupation d'objectivité méthodologique et de mesures numériques dans la formation des conseillers d'orientation professionnelle. Cet institut se tourne actuellement vers les problèmes d'orientation scolaire et de psychologie scolaire, particulièrement au niveau du tronc commun de l'enseignement secondaire. En province, le plus fort centre universitaire de recherche expérimentale et objective, pour les sciences humaines, est celui de la faculté d'Aix. 3. Psychologie génétique, pédagogie. La méthode génétique, issue des recherches de psychologie de l'enfant, apparaît en psychologie comme la plus capable de concilier les attitudes opposées des cliniciens et des objectivistes. Assez près de la méthode clinique s'est développée une pédagogie et une psychologie de l'enfant admettant une typologie comme principe fondamental, selon la caractérologie de Le Sen, Berger, Ménard. Ces études, largement éclectiques, recueillent et systématisent un grand nombre d'observations et de doctrines anciennes ou récentes. Elles aboutissent en un certain sens à une philosophie de l'éducation. Admettant aussi une philosophie de l'éducation, mais avec une constante préoccupation de l'observation directe, Château, de l'Université de Bordeaux, a particulièrement étudié les conduites de jeu chez l'enfant. Il a pris la tête d'un mouvement qui vise à instituer en France une licence des pédagogies destinée à former les conseillers et psychologues scolaires ainsi que les responsables administratifs des établissements scolaires, et les futurs professeurs. Dans cette entreprise, qui est d'une grande portée pratique, Château est secondé par Mialaret, de l'Université de Caen. À la Sorbonne, la pédagogie est essentiellement représentée par Debesse, et la psychologie de l'enfant par Oléron. À Lyon, il existe une école pratique de psychologie et de pédagogie. Rattachée à la faculté des lettres et sciences humaines, et préparant, sous la direction de Husson, à des diplômes d'orthophoniste, d'instituteurs spécialisés pour les sourds, d'éducateurs spécialisés. Rey, de Genève, donne un enseignement régulier à cette école, et y dirige un séminaire. L'orientation la plus directement objectiviste, en psychologie de l'enfant, est représentée par les travaux de Wallon, qui met en lumière l'importance des facteurs sociaux dans la formation de la personnalité. Ce principe d'étude théorique et d'explication causale conduit à une pédagogie donnant une place importante à la vie collective. L'inspiration générale des travaux de Wallon est en conformité avec les techniques d'origine française constituant un apport au mouvement de l'éducation nouvelle, le travail libre par groupe, de Cousinet, la coopérative scolaire, développée par Profit, et l'imprimerie à l'école, base de la méthode Freinet. Les classes nouvelles et les classes pilotes de l'enseignement secondaire ont mis en œuvre la méthode de l'étude du milieu, recommandée par le plan de réforme Langevin-Wallon. Ces travaux prolongent ceux d'Edmond Demolin, historien et sociologue, qui publia en 1898 l'Éducation nouvelle et fonda l'École des Roches, employant le principe de self-government. Ils ne sont pas sans analogie avec ceux de Makarenko et de Monozon sur le collectif enfantin. Au-delà de cette opposition entre la recherche pratique et la théorie psychopédagogique, les études de Piaget conduisent de la psychologie de l'enfant à une interprétation génétique si vaste qu'elle introduit à une véritable logique, l'épistémologie génétique, et à une représentation générale de l'esprit humain, en particulier grâce à l'opposition des schèmes d'irréversibilité et des schèmes de réversibilité. Piaget étudie la genèse des différentes notions chez l'enfant, à travers un certain nombre de stades et de sous-stades, le temps, l'espace, la causalité, le nombre, les jugements moraux sont soumis à genèse, et cette genèse est parfois l'inverse de celle que l'histoire des sciences manifeste. La première organisation de l'espace, chez l'enfant, est topologique, puis vient l'ordre projectif, enfin l'ordre euclidien, au contraire,
Les mathématiques ont d'abord été euclidiennes, puis projectives, puis topologiques. La pédagogie traditionnelle, reprenant l'ordre historique, impose au jeune enfant un apprentissage de relations qui ne correspondent pas au développement de sa représentation. Piaget aboutit à une attitude synthétique et à une position qui résume à la fois certains principes de l'objectivisme positiviste et la préoccupation systématique, hiérarchisante, classificatrice, du gestaltisme. Il existe, dans la vie mentale, des constantes qui sont les structures, mais les structures jouent un rôle analogue à celui des groupes de transformation. En mathématiques, ces structures fournissent des possibilités d'organisation de l'expérience se modifiant et se transformant d'un stade au stade suivant. Ce ne sont ni les éléments, ni les structures de totalité qui permettent de rendre compte du développement, mais les liaisons, contenant opérations, classes, et relations au sens limité. Ce point de vue relationnel s'achève en structuralisme opérationnaliste. Deuxième partie, sociologie, ethnologie, ethnographie, paléontologie humaine. L'emploi des concepts de classification pratique, dans le domaine des réalités collectives, se manifeste de manière prédominante lorsque les chercheurs abordent le domaine social. Il est plus net dans le champ de la sociologie que dans celui de la démographie, et plus net encore dans celui de la psychologie sociale, considérée souvent comme un moyen indirect d'intervention, sous des apparences d'enquête objective. Au contraire, l'ethnologie et l'ethnographie, en raison du caractère d'objectivité de leur méthode, abordent l'étude des phénomènes collectifs avec une vue très volontairement désubjectivée et désintéressée, même lorsqu'il s'agit de nos sociétés actuelles et civilisées. Avec le principe structuraliste, c'est un modèle universalisable d'intelligibilité des phénomènes collectifs que ces disciplines veulent apporter. Enfin, une vue synthétique est apportée par les développements récents de la paléontologie humaine, qui a d'importantes conséquences au niveau de l'interprétation générale du phénomène humain, et aboutit à une nouvelle anthropologie, comme, au niveau de l'individu, l'interprétation génétique de Piaget couvre à la fois les classifications pratiques et les structurations théoriques, et allie des concepts cliniques à des méthodes expérimentales. La caractéristique théorique fondamentale de la nouvelle paléontologie humaine réside dans le fait qu'elle prolonge l'évolution somatique, donc individuelle, organique, de l'humanité, par une perspective d'évolution dans le domaine relationnel du collectif, par les interactions affectives et le déploiement de l'activité technique. Démographie, sociologie, PSYCHOSOCIOLOGIE. La démographie se développe vigoureusement sous l'impulsion de Sauvy. Elle se donne pour mission d'étudier la question la plus vitale, au plein sens du mot, en faisant collaborer statisticiens, économistes, juristes, psychologues et sociologues, historiens et géographes, biologistes et généticiens. L'Institut national d'études démographiques centralise les résultats des enquêtes et organise les recherches, selon la ligne générale définie par Sauvy dans la théorie générale de la population, Paris, 1952 à 1954. En relation avec ces études démographiques, Sauvy étudie la genèse d'un certain nombre d'opinions et de croyances, particulièrement celles qui sont relatives à la population, aux subsistances en temps de disette, à l'abondance et à la raréfaction des denrées. La démographie conduit ainsi à une certaine espèce de psychologie sociale, historique et explicative, qui met en relation la genèse des opinions et les conditions démographiques, le populationnisme politique, paternaliste, le mercantilisme, les théories utopistes à base physiocratique, enfin l'optimisme communiste, sont à mettre en rapport avec des phénomènes sociaux, économiques, géographiques. L'optimisme communiste correspond à une très faible densité de population, alors que le malthusianisme traduit les conditions opposées. Cette méthode d'explication et de compréhension des croyances comme mythes collectifs fondés sur la réalité peut être étendue à des domaines plus vastes. Elle permet la découverte de catégories pratiques,
et incite la recherche à exercer une activité critique, considérant les différentes doctrines normatives comme relatives à une certaine réalité historico-géographique. Sous la forme de la démographie sociale, les procédés statistiques ont permis d'étudier, par la méthode des enquêtes, un certain nombre de faits sociaux à composantes psychiques sous les espèces des problèmes sociaux tels que le travail des femmes, analysés par Stoetzel, grâce à l'emploi des sondages. Les phénomènes de chômage, de mendicité, d'exode rural, d'adaptation ou inadaptation à la retraite constituent le domaine commun de la démographie et de la psychologie sociale appliquée. Actuellement, ces recherches, entreprises pour des fins pratiques, portent essentiellement sur le peuplement rural, sur la vie des femmes dans les différentes communautés rurales, sur les mouvements de population relatifs à la décentralisation industrielle. La sociologie manifeste deux tendances: la spécialisation dans l'étude des différents terrains, la recherche d'une interprétation générale du fait social avec la sociologie en profondeur de Gurvitch. Le domaine industriel est particulièrement exploré par Friedman, professeur au Conservatoire national des arts et métiers et directeur d'études à l'École pratique des hautes études, qui a publié La crise du progrès, problème humain du machinisme industriel, où va le travail humain, et le travail en miettes, ainsi que ville et campagne, civilisation urbaine et civilisation rurale in France. L'intention normative de Friedman est nette et se manifeste par la volonté de défendre le travailleur contre les abus d'une organisation machiniste inspirée par les impératifs de la production, du rendement à tout prix. Derrière sa critique du taylorisme se sent une certaine défiance à l'égard de la machine, ennemi possible de l'homme, et une idée normative de la nature. L'équipe de jeunes chercheurs travaillant sous la direction de Friedman, Touraine, Reynaud, et tous les collaborateurs scientifiques de l'Institut des sciences sociales du travail. Étend le champ de recherche à des problèmes tels que celui des transformations et des réactions causées par la mise en service de machines nouvelles. L'Institut des sciences sociales du travail organise des journées d'études sur différents problèmes de sociologie industrielle au cours desquelles sont ménagées des rencontres entre des spécialistes de la recherche et des représentants de la maîtrise, des cadres, et des syndicats des travailleurs du monde industriel. Avec des préoccupations assez différentes plus directement pratiques, techniques, et assez nettement conservatrices sur le plan social, les facultés de droit et des sciences économiques ont fondé les instituts de préparation à l'administration des entreprises qui donnent, entre autres, un enseignement de sociologie industrielle et de psychologie sociale appliquée aux relations humaines ainsi qu'aux relations publiques. Les revues les plus importantes en ce domaine sont Le Travail humain et la Revue française du travail, éditée par le ministère du Travail. Toutefois, la revue intitulée Le Travail humain s'occupe aussi de problèmes pratiques tels que l'aménagement des postes de travail, l'enseignement technique au moyen des procédés audiovisuels, et plus généralement de toutes les contributions que la psychologie appliquée peut apporter à l'étude et à l'organisation du travail. Cette revue est éditée par le laboratoire de psychologie appliquée de l'École des hautes études, sous la direction de Bonardel. En outre, la Fédération française des travailleurs sociaux édite, sous la direction de Pasco, la revue Travail social, qui s'occupe particulièrement, dans le domaine industriel, des problèmes concernant les tâches sociales dans les entreprises, tâches généralement remplies par les assistantes sociales d'entreprise. La sociologie rurale est moins développée. Cependant, les signes nets d'évolution que donne le monde rural en France depuis quelques années ont signalé ces problèmes à l'attention des chercheurs. L'œuvre de Mandra, particulièrement dans l'ouvrage intitulé Les paysans et la modernisation de l'agriculture, s'occupe des transformations apportées dans le monde rural par l'accueil des techniques, et des différentes modalités d'accès des progrès techniques à travers les structures de la vie collective rurale. Actuellement, à la Sorbonne et à l'Université de Rennes, la sociologie rurale se développe très rapidement, particulièrement au moyen de recherches effectuées dans le cadre des thèses de troisième cycle d'études supérieures.
Ses recherches portent sur 3 points principaux. Les coopératives de production et de vente, l'accueil et la pénétration des techniques, le problème de l'exode rural et du vieillissement de la population. À Angers s'est fondé, à la fin de 1962, un groupe d'études économiques et sociales essentiellement orienté vers l'étude des problèmes agricoles, sous l'impulsion de professeurs de l'Université libre d'Angers, et particulièrement de l'abbé Houé, spécialiste des problèmes ruraux de la Bretagne. La sociologie des grandes villes, envisagée particulièrement d'un point de vue morphologique, s'est développée sous l'impulsion de Combard de Laou, qui a employé les procédés les plus récents, comme moyen d'investigation, y compris la photographie aérienne systématique, pour l'étude sociologique de Paris. La sociologie religieuse, développée par Lebras, reçoit actuellement une nouvelle impulsion grâce à la fondation d'un certain nombre de centres de sociologie religieuse, Lyon, Poitiers, se proposant d'étudier les phénomènes religieux de manière objective, mais aussi de permettre, par ces études objectives, une plus grande efficacité de l'enseignement religieux. Au-delà des recherches spécialisées, Gurvitch, influencé à la fois par l'intuitionnisme bergsonien et le matérialisme marxiste, recherche une interprétation pluraliste et relativiste de la société. Ses premiers travaux portent sur l'évolution des systèmes juridiques, éléments de sociologie juridique, 1940 puis, dans la sociologie siècle, 1946, et la vocation actuelle de la sociologie, 1950, Gurvitch définit la sociologie comme une étude de la réalité sociale en profondeur. Toute société est composée d'un certain nombre de paliers qui s'étagent à différents niveaux de profondeur et s'interpénètrent dans un va-et-vient incessant. Ils sont au nombre de 10. La morphologie, les organisations sociales, les modèles sociaux, les conduites collectives, les trames des rôles sociaux, les attitudes collectives, les symboles sociaux, les conduites novatrices et créatrices, les idées et valeurs collectives, enfin les états psychiques collectifs. Ce complexe structural est animé de tensions et de conflits, vaincu par des équilibres temporaires et instables grâce au contrôle social exercé par les modèles culturels et les symboles sociaux, religion, morale, droit, art, connaissance, éducation. Devant cette complexité, cette multiplicité de niveaux, ce caractère perpétuellement changeant de la réalité sociale apparaissant à la fois comme structure et comme force, le sociologue doit se conduire comme le philosophe de Bergson explorant les divers degrés de profondeur du psychisme individuel, prendre aux différents niveaux des séries de vues particulières, les enquêtes systématiques, mais en se référant sans cesse à une intuition générale du problème social, pour le saisir en son unité vivante. Il importe de noter que l'origine de cette conception de la réalité sociale n'est pas fortuite. Gurvitch est parti de l'analyse des catégories juridiques, qui sont des phénomènes sociaux de totalité. Déjà Bergson avait défini le tout de l'obligation comme caractérisant une modalité du social. La psychologie sociale est sortie, en France, des travaux de Dumas, Halbwaches, Blondel, Introduction à la psychologie collective, Bartoul, Joussin, Sauvy, Le pouvoir et l'opinion, 1949. Elle s'est particulièrement développée dans le sens des études d'opinion grâce aux travaux de Stoetzel, Les sondages d'opinion, 1948 qui dirige l'Institut français d'opinion publique. Cet institut publie la revue Sondage, et se voit confier des missions très variées et très importantes, tant dans le domaine de l'étude des marchés que dans celui des études portant sur l'opinion politique et les réactions provoquées par les décisions ou déclarations des principaux personnages de l'État. La presse publie assez fréquemment des résultats de sondages effectués par l'IFOP, en matière de politique intérieure et extérieure. En plus de l'IFOP, il existe un assez grand nombre d'instituts privés offrant leurs services pour les enquêtes, particulièrement pour les sondages permettant de faire des études de marché. Souvent, les enquêtes elles-mêmes sont conçues comme un moyen de publicité,
et emploie des procédés tels que l'entretien libre ou directif, le questionnaire, la visite à domicile. Les grandes firmes de production d'automobiles savent employer ce moyen détourné pour prospecter des clients possibles, sous couleur d'effectuer une enquête sur les opinions en matière d'automobile. Ce marché du travail psychologique existe aussi dans les entreprises, soit pour les relations publiques, soit pour les relations humaines à l'intérieur de l'entreprise. Généralement, les chercheurs et les universitaires font preuve de la plus grande prudence en ce domaine. Récemment fondée, l'Association pour la recherche et l'intervention psychosociologique, animée en particulier par Palmade et Pages, s'occupe de la formation psychosociologique des dirigeants et cadres industriels, sur des thèmes d'études tels que structure et communication dans l'entreprise. Elle organise des séminaires de perfectionnement aux relations de groupe à l'École des Roches, puis à Saint-Honoré-les-Bains en s'inspirant de l'expérience des National Training Laboratories à Bethel, USA, et du Tavistock Institute of Human Relations de Londres. Cette association est privée, indépendante. Elle demande aux personnes participant au stage des droits d'inscription importants, ce qui oriente la sélection vers les entreprises assez développées pouvant supporter des dépenses élevées. L'Association française pour l'accroissement de la productivité organise des journées d'information sur la psychosociologie appliquée aux problèmes de travail, avec le concours de spécialistes tels que Fraisse, Simon, psychotechnique, Reuchlin, psychotechnique, Bise, étude de la fatigue industrielle, Fourastier, Dovny, étude des attitudes, Dumasdier, psychosociologie des loisirs. Une voie de développement assez particulière de la psychologie sociale en France est celle de la psychologie ethnique, en rapport avec l'œuvre de Heuze, assez récente, 1953, et encore imparfaitement connue dans l'université. On doit signaler aussi la psychologie géographique de Sor, qui étudie l'influence du climat et des conditions de vie sur l'activité et les structures mentales, ainsi que les études de Montanden sur la diffusion des cultures. Outre les revues citées, on peut mentionner, à la fois pour la sociologie et la psychologie sociale, la Revue française de sociologie, Sociologie du travail, les cahiers internationaux de sociologie, Population, et le bulletin de psychologie, édité par le groupe d'études de psychologie de l'Université de Paris. 2. Ethnologie et ethnographie, Anthropologie. L'anthropologie s'est développée en France dans le sens de la biotypologie, qui cherche à définir la personnalité humaine par l'ensemble de ses aspects morphologiques, physiologiques et psychiques. Manouvrier, 1902, avait établi une première classification des types constitutionnels, d'après l'indice scélique, rapport entre la longueur des membres inférieurs et celle du buste. Puis Sigaud et McAuliffe, 1914, fondèrent une classification plus détaillée sur la prédominance de l'un des appareils fonctionnels, musculaires, respiratoires, digestifs, cérébral, reconnaissables par l'examen de la morphologie externe. Ces recherches furent publiées dans le bulletin de la Société d'études des formes humaines. Une direction voisine est celle de la biométrie systématique. Laugier, pour la développer, a fondé la Société de biotypologie. Ces études bénéficient des techniques précises mises au point par Bertillon pour l'anthropométrie, au profit de la police judiciaire, et aussi pour étudier les races sauvages. Dans le domaine judiciaire, ces méthodes ont été développées par Lacassagne, ainsi que par Locard. Une direction très différente est celle du développement de la théorie des races humaines, fondée par Gobineau qui publie en 1853 à 1854 l'essai sur l'inégalité des races humaines, affirmant la supériorité des Aryens, qui possèdent le monopole de la beauté, de l'intelligence, de la force, et cherchant à interpréter l'histoire des peuples à partir de cette hypothèse de l'existence d'une race pure primitive et supérieure, celle des Aryens, originaires des plateaux de l'Asie centrale. Vacher de Lapouge publie en 1895 un ouvrage sur les sélections sociales, et en 1855, l'Aryenne et son rôle social.
Les Ariens, grands dolichocéphales blonds, sont l'Homo europaeus, tandis que l'Homo alpinus, petit, brachycéphale et brun, constitue une race inférieure à la précédente. Vacher de Lapouge cherchait à fonder une science nouvelle, l'anthroposociologie, qui fut combattue par Manouvrier et Houze. Les doctrines de Gobineau furent développées par la Gobineau-Vereinigung. En 1907, un musée Gobineau fut créé à l'Université de Strasbourg. Richard Wagner et les pangermanistes transposèrent les termes de la doctrine des races. L'ethnographie et l'ethnologie se sont développées en deux sens assez différents. L'ethnologie a particulièrement approfondi la recherche portant sur les techniques. La technologie étudie la manière dont l'homme agit sur le milieu par l'intermédiaire de l'instrument. Cette étude est de type expérimental, car l'ethnologie ne doit pas se borner à regarder l'indigène tresser sa vannerie ou façonner une poterie. Il lui faut aussi une initiation pratique. Il doit devenir vannier, potier, forgeron. Au début du XXe siècle, le point de vue muséographique est remplacé par la véritable technologie. Frémont, en 1913, publie Origine et évolution des outils, en dégageant les principes mécaniques de ces outils, en étudiant les caractères de leur fonctionnement. À la même époque, 1911, Van Gennep publie à Paris ses études sur les soufflets algériens, les poteries kabyles, le tissage au carton. En 1931, après des études expérimentales, le commandant Lefebvre des Noëttes publie l'attelage et le cheval de trait à travers les âges, puis de la marine antique à la marine moderne. En 1936, le tome 7 de l'Encyclopédie française, intitulé L'espèce humaine, contient une étude de Leroy Gourhan qui définit une nouvelle classification des techniques, s'appuyant essentiellement sur des considérations mécaniques. L'objet est considéré comme un complexe objet-matière-action dont les trois éléments se conditionnent les uns les autres, dans un ordre qui peut varier. La technologie comparée possède un département séparé au Musée de l'Homme depuis 1938. En 1943, Leroy Gourhan a publié L'homme et la matière, et en 1945, Milieu et technique. En 1955, Audricourt et Marielle Jean Brunhouse de Lamarre ont publié L'homme et la charrue à travers le monde. L'ethnologie a approfondi, corrélativement, la recherche portant sur les traits culturels, l'organisation sociale, le contenu mental des croyances. L'aspect culturel apparaît déjà dans l'analyse simple de l'objet d'usage, par exemple de la monnaie, comme le montre Linhart dans Jean de la Grande Terre, en 1937. Une pièce de monnaie possède un sens symbolique, en Nouvelle-Calédonie, très éloigné de l'idée de valeur fiduciaire. Cette étude des traits culturels devient plus générale quand elle porte sur la magie, sur les pratiques religieuses, sur la représentation du monde. Durkheim a publié en 1912 les formes élémentaires de la vie religieuse, critiquant certains aspects de la thèse animiste de Tylor. La thèse naturiste avait été soutenue en France par Bréal, Hercule et Cacus, Études des mythologies comparées, 1854. Or, Durkheim critique à la fois l'animisme et la thèse naturiste. Il utilise les données ethnographiques que lui apportent les observations des tribus australiennes, clans, systèmes totémiques, pour édifier une interprétation entièrement sociologique de la religion. Le totémisme est assimilé aux faits religieux élémentaires, dont l'origine strictement collective ne laisse prise à aucune interprétation psychologique. La religion est une émanation de la société et ne peut se concevoir sans elle. Lévi-Brühl, opposant l'esprit primitif, mentalité primitive, à la mentalité moderne, l'étudie à différents points de vue. Il publie Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures, 1910, La mentalité primitive, 1922, L'âme primitive, 1927, Le surnaturel et la nature dans la mentalité primitive, 1931, La mythologie primitive, 1935, L'expérience mystique et les symboles chez les primitifs, 1938. Selon Lévi-Brühl,
La mentalité primitive ne se laisse régir ni par le principe de contradiction, ni par les données de l'expérience. Elle est prélogique, emploie le principe de participation. L'ethnographie, au-delà de l'étude des aspects techniques et culturels de la vie des différentes populations, étudie la forme dynamique d'une institution générale qui met en jeu tous les rouages de la société. Elle transcende l'observation empirique pour atteindre des réalités plus profondes. Cette recherche d'une compréhension globale et plénière a été amorcée par Mauss dans son essai sur le sacrifice en collaboration avec Huber en 1897 à 1898, puis dans l'esquisse d'une théorie générale de la magie, en 1902. En 1904 à 1905, il publie, dans l'année sociologique, Les variations saisonnières dans les sociétés esquimaux, puis en 1932 à 1934, l'essai sur le don, forme archaïque de l'échange, enfin, en 1938, une catégorie de l'esprit humain, la notion de personne, celle de « moi ». Dans ces différentes études, les hommes sont envisagés comme des forces mobiles qui flottent dans leur milieu et dans leurs sentiments, la loi générale est en quelque sorte incluse dans les comportements individuels et peut s'en déduire. Le fait ethnologique est sur le terrain où le particulier et le collectif se rejoignent. Linhart, missionnaire protestant en Nouvelle-Calédonie, cherche lui aussi à appréhender la structure sous-jacente du psychisme indigène et les thèmes directeurs de sa vision du monde, d'abord à travers le contenu affectif et la valeur symbolique des mots du langage, document néo-calédonien, 1932, Langue et dialecte de l'Austro-Mélanésie, 1946. En 1947, Linhart publie Do Camo. La personne et le mythe dans le monde mélanésien, ouvrage de synthèse dans lequel la personne mélanésienne archaïque se trouve décrite par le dedans, à partir des concepts affectifs qui la dirigent et qui se retrouvent dans les croyances affectives et religieuses, dans les mythes, dans la structure de la famille et de la société. Puis, Linhart montre comment cette mentalité mythique et participative s'est progressivement transformée au contact du monde moderne, plus particulièrement sous l'influence du christianisme qui a favorisé le travail d'individuation de la personne. La coexistence de la pensée mythique et de la pensée rationnelle, constituant les structures élémentaires de l'esprit humain, forme les deux pôles entre lesquels l'esprit oscille pour donner un sens au monde dans lequel il vit. Ainsi disparaît l'opposition entre la mentalité dite primitive et la mentalité moderne. Griaule a étudié l'Afrique noire, et particulièrement les Dogons, 1938. Masque Dogon, 1948. Dieu d'eau, entretien avec Ogotomeli. Il montre la cohérence des conceptions indigènes, qui forment un véritable système et se cristallisent en une métaphysique du monde comparable au grand système philosophique de l'Occident et de l'Orient. Il cherche à atteindre les couches profondes du psychisme où se sont élaborées les notions fondamentales que l'on retrouve, plus ou moins semblables, dans tous les pays du monde. Lévi-Strauss a poussé plus loin encore l'approfondissement ethnographique pour découvrir des structures. Après des études sur les tribus du Brésil central et oriental, il est frappé par la structure sociale particulièrement complexe que révèle un examen attentif de ces cultures considérées comme très primitives de Nambikwara. 1948. Cette structure peut s'expliquer à partir de l'organisation dualiste. Cette organisation repose sur une base de réciprocité qui offre un caractère fonctionnel et doit être présente dans d'innombrables collectivités humaines. La description dualiste correspond à une conception imagée par laquelle les indigènes se représentent leur propre société plutôt qu'elle n'est une réalité objective. Au-delà de cette apparence superficielle existe une structure sous-jacente essentielle dont les diverses modalités de l'organisation dualiste ne sont que des traductions, chacune partielle et incomplète. En 1948, Lévi-Strauss publie Les structures élémentaires de la parenté. L'état social vise à construire un monde idéal en réalisant un compromis entre les tendances biologiques et les exigences culturelles et sociales.
Les règles de la parenté et du mariage dépendent de l'état social. En 1952, Lévi-Strauss publie Race et Histoire, puis, en 1955, Triste Tropique, en 1958, Anthropologie structurale, enfin en 1962, Le totémisme aujourd'hui et la pensée sauvage. Lévi-Strauss montre qu'il existe dans les sociétés dites primitives une science du concret, qui ne diffère de la science de nos sociétés que par le caractère fini de l'inventaire du monde auquel elle procède. Cette science du concret est comparable au bricolage. Par ailleurs, la pensée primitive ne manifeste aucune incapacité logique, elle comporte au contraire des logiques pratico-théoriques qui sont mues par l'exigence d'écarts différentiels. Ce qui importe, c'est l'évidence des écarts, beaucoup plus que leur contenu. Ils forment, dès qu'ils existent, un système utilisable à la manière d'une grille qu'on applique, pour le déchiffrer, sur un texte auquel son intelligibilité première donne l'apparence d'un flux indistinct, et dans lequel la grille permet d'introduire des coupures et des contrastes, c'est-à-dire les conditions formelles d'un message signifiant. Les systèmes de dénomination et de classement, communément appelés totémiques, tirent leur valeur opératoire de leur caractère formel. Ce sont des codes, à véhiculer des messages transposables dans les termes d'autres codes, et à exprimer dans leur système propre les messages reçus par le canal de codes différents. La véritable sociologie est donc une sociologique, saisissant dans le langage et les différents systèmes de classification des groupes de transformation. Lévi-Strauss étudie la pensée sauvage, distincte de la pensée domestiquée ou cultivée en vue d'obtenir un rendement. Cette pensée sauvage comparable à la pensée spontanée d'après Auguste Comte peut coexister avec la pensée cultivée. Elle se conserve dans l'art, la religion, dans toutes les situations où les êtres en présence s'affrontent à la fois comme des sujets et comme des objets, c'est-à-dire dans tous les cas où s'applique le symbolisme. Finalement, cette doctrine s'oppose à celle que Sartre présente dans la critique de la raison dialectique, et que Lévi-Strauss considère comme une expression du cannibalisme intellectuel, le fait, pour une population, d'avoir une conscience nette du temps historique n'est pas un critère qui permette de l'opposer à d'autres populations. Une histoire est toujours partielle, elle n'est jamais l'histoire. Partiale même si elle se défend de l'être, elle demeure inévitablement partielle, ce qui fait que l'historicité ne peut être l'ultime refuge d'un humanisme transcendantal. Sartre, en identifiant humanité et historicité, a fait un nouveau cogito, sur le plan du groupe. Au contraire, selon Lévi-Strauss, la vérité de l'homme réside dans le système des différences et des communes propriétés des différents modes historiques ou géographiques de son être. Tendant ainsi vers une véritable anthropologie, Lévi-Strauss emprunte des schèmes d'intelligibilité au système logico-mathématique contemporain, ainsi qu'à la théorie de l'information, à la théorie des communications, à la linguistique phonologie. 3. Paléontologie humaine. En 1924, Teilhard de Chardin et Lys signalèrent les premiers restes de l'homme paléolithique en Chine, aux environs de Pékin. Le Sinanthropus pekinensis, type à la fois simien et humain, était rapproché du Pithecanthropus erectus, trouvé à Java en 1890 par Dubois. En 1931, dans l'Anthropologie, Teilhard de Chardin publie le Sinanthropus des Pékins. État actuel de nos connaissances sur le fossile et sur son gisement, et suppose que le synanthrope n'avait peut-être pas encore franchi le point critique qui sépare le psychisme humain de l'instinct des anthropomorphes. Pourtant, en 1931, on découvrit dans les couches à synanthropes des niveaux noirs semblables à des foyers paléolithiques et renfermant des quartz taillés et des fragments d'os brûlés, avec de petits éclats bulbés dont on a fait par retouche secondaire des outils spécialisés, racloirs, pointes, perçoirs, tarots, ciseaux. Breuil publie en 1932 le gisement à Sinanthropus de Choukoutien, Chine, et ses vestiges de feu et d'industrie.
Breuil découvre des bois de cervidés et des cornes de gazelle façonnés pour en faciliter l'appréhension. Or, il avait semblé à tous les chercheurs que le synanthrope était trop peu élevé dans l'échelle zoologique pour avoir conçu et réalisé un tel outillage. Pourtant, aucune autre trace, à côté du synanthrope, d'un homme plus élevé dans l'échelle zoologique n'a jamais été découverte, si bien que Teilhard de Chardin et Breuil, malgré l'invraisemblance primitive, admirent que le synanthrope était bien l'artisan de cette industrie lithique et osseuse. Cette thèse est confirmée en une certaine mesure par la parenté relativement proche qu'on peut supposer entre le synanthrope et le néandertalien, auteur des techniques moustériennes. Dans ces conditions, il fallait bien admettre, d'une part, que l'évolution humaine est attestée par un chaînon très ancien dans le temps et très primitif dans la série zoologique, et d'autre part que l'évolution ne se fait pas simultanément sur tous les plans, par un progrès global. Le synanthrope, par ses caractères zoologiques, paraît proche des anthropomorphes, pourtant, ses coutumes et son industrie sont relativement avancées. L'évolution technique a ici devancé l'évolution zoologique, morphologique. De ce fait, la non-simultanéité des différents aspects de l'évolution, que l'on pourrait d'ailleurs rapprocher des découvertes des biologistes sur la croissance ontogénétique, Teilhard de Chardin a tiré l'idée que l'évolution se fait à partir de sous-ensembles, qui devancent la totalité de l'organisation, et il a généralisé cette idée sous forme d'une loi d'interprétation appliquée à la nature et à l'humanité émergeant de la nature. Cette généralisation permet en effet d'interpréter favorablement et de plus haut l'évolution de l'humanité. L'évolution zoologique, somatique, est terminée, ou tout au moins très ralentie dans l'humanité. Mais le potentiel évolutif, qui avait agi sur les techniques, puis sur le corps, agit maintenant sur les sentiments collectifs et les formes sociales de solidarité. C'est au niveau social que l'homme évolue, c'est-à-dire au niveau de l'affectivité et des techniques socialisées. L'humanité est dépositaire de la plus grande part du potentiel évolutif de la nature, qui a pu jadis animer le devenir d'autres espèces. Les espèces animales sont maintenant arrêtées dans leur développement. L'évolution est donc non un mouvement général de l'univers partout présent au même moment et avec la même intensité, mais une réalité qui se déplace, qui change de niveau et de modalité. À partir de cette idée de la mobilité de l'évolution, qui devient non plus une réalité fixe et un moule général mais un groupe de transformation, le travail de Teilhard de Chardin propose une nouvelle catégorie logique d'interprétation scientifique, un nouveau schème d'intelligibilité relationnelle et non chosiste, comparable en une certaine mesure à celui de l'épistémologie génétique, et aussi à celui de la structure chez Lévi-Strauss. Conclusion. Il n'est pas exagéré d'affirmer qu'une certaine convergence s'esquisse dans les sciences humaines entre disciplines très éloignées, non par des déplacements de frontières objectives, tout au moins jusqu'à ce jour, mais par la mise en place de normes épistémologiques communes. 3. Étude d'histoire de la pensée et d'épistémologie. Épistémologie de la cybernétique. 1953. Manuscrit de travail conservé dans un dossier intitulé « Recherche philosophique ». Il est difficile de considérer la cybernétique comme une science. La physique, la biologie, l'astronomie, la numismatique se définissent par leur objet. Elles ont un seul objet, et peuvent employer plusieurs méthodes pour l'étudier. Ce primat de l'objet sur la méthode dans la définition d'une science exprime peut-être un préjugé substantialiste. Une structure est pour la pensée réflexive un terme de référence plus sûr qu'une opération. Seules les mathématiques opposent une grave difficulté à un pareil principe de classification. Les mathématiques n'ont pas un objet comparable à celui de la physique ou de l'astronomie. Elles sont d'abord une méthode, de mesure ou de transformation des mesures. Elles fournissent aux autres sciences des méthodes opératoires. L'épistémologie doit à Auguste Comte une classification des sciences fondée sur le primat de l'objet, et l'actuelle définition des sciences a conservé quelque chose du positivisme, car elle admet que toute science doit avoir un objet.
Auguste Comte avait pourtant réservé, en dehors des sciences qui ont un objet, deux pensées valables et conformes à l'esprit positif. Les mathématiques, instrument initial de toute science, moyen fondamental d'expression, et la réflexion épistémologique, identique à la pensée philosophique, nécessaire pour assurer la coordination des travaux scientifiques spécialisés et veiller à la permanente objectivité et positivité de l'observation et de l'explication. Donc, le positivisme définit, de part et d'autre du corps des sciences objectives spécialisées, deux connaissances opératoires valables, la connaissance mathématique, au principe de la recherche objective, et la connaissance épistémologique, au terme provisoire de cette même recherche. Le postulat du positivisme, inhérent à cette classification, peut se formuler ainsi: l'opération, mathématique ou réflexive, qui précède ou qui suit le rapport du sujet connaissant à l'objet connu, ne fait pas partie intégrante de la connaissance objective. Ce postulat signifie que, parmi les opérations que le sujet connaissant est amené à accomplir pour saisir l'objet connu, certaines sont douées d'une valeur objective alors que d'autres, en particulier les opérations de mesure ou de généralisation, de comparaison des résultats obtenus dans différents domaines, et de découverte d'analogies dans les formules exprimant des phénomènes différents, ne se trouvent point investies du même privilège. La formulation de l'hypothèse est une opération privilégiée, et c'est d'elle seule que l'expérience vient infirmer ou confirmer la valabilité. Le positivisme opère donc une séparation entre deux éléments qui constituent l'axiomatique d'une science, l'axiomatique structurale, l'hypothèse qui devient loi par la vérification, et qui est un rapport énoncé entre deux phénomènes, et l'axiomatique opératoire, qui, sous forme mathématique et sous forme réflexive, précède et suit la formulation de l'axiomatique structurale. La notion même de phénomène naît de ce divorce. Le rapport du sujet connaissant à l'objet connu perd une partie du sens que l'explication spontanée attendrait de lui. L'explication positive connaît non plus la cause productive, mais la loi, liaison entre deux phénomènes. Le phénomène n'est plus l'être, il n'est pas un centre d'où rayonne un pouvoir de causalité, il n'est pas un principe dynamique, mais seulement un terme qu'un rapport mathématique lie à un autre terme. Le phénomène est l'être appauvri, privé de tout pouvoir opératoire, de toute spontanéité, c'est l'être devenu immuable et toujours identique à lui-même à cause de son inertie essentielle. Le phénomène est l'être auquel on a ôté par la méthode scientifique tous les caractères par lesquels il pourrait ressembler au sujet. Le dualisme de l'axiomatique du positivisme, séparant l'hypothèse loi de la genèse de la mesure ou du dynamisme de la réflexion, traduit dans l'établissement de la méthode objective un dualisme plus foncier, plus universel, qui est l'âme du positivisme, celui qui oppose l'être sujet, l'homme avec la pensée, avec le pouvoir d'inventer, de conduire le progrès, de vivre dynamiquement selon l'altruisme, et l'être objet, privé de toute vie, de toute intériorité, de tout pouvoir d'inventer des conduites, définies dans un monde de déterminisme absolu. Le positivisme, par ce postulat fondamental, appartient en un certain sens au criticisme. Kant se sentait destiné à distinguer l'ordre de la connaissance de l'ordre de l'action, et les deux premières critiques visent à établir l'indépendance du domaine du savoir, donc de l'objet, et de la moralité donc du sujet. Le positivisme paraît s'écarter du criticisme en ce qu'il veut fonder l'action humaine sur la connaissance en découvrant dans l'existence de l'humanité le principe de la religion positive. Mais l'humanité n'est pas un phénomène parmi des phénomènes, simple terme de la relation. L'humanité est un être, et un être privilégié, source du sujet connaissant et agissant qu'est chaque individu, aussi réel que l'ordre entier des phénomènes connus ou inconnus, plus réel que chaque phénomène, elle est aussi plus active, plus dynamique, plus riche en normativité que n'importe quel individu sujet. Cet être est au-delà de tout sujet et de tout phénomène. Ainsi se fonde, au sommet de la hiérarchie des sciences,
la réflexivité de la pensée qui découvre un être plus objectif que tout phénomène et plus chargé de dynamisme opératoire que tout sujet, puisque tout sujet en tire son origine. Cette réflexivité découvre ainsi, dans la synthèse de l'opération propre au sujet et de la structure propre aux phénomènes objectifs, le principe unique d'une normativité absolue. Ainsi, le positivisme sépare le domaine opératoire du domaine structural le plus profondément qu'il peut afin de les réunir en un être unique, l'humanité, qui devient alors le principe absolu de la normativité. Chez Kant, il existe aussi un point unique qui se présente à la fois comme donnée de l'expérience et comme dynamisme du sujet, le respect. Il n'y a, à cet égard, de Kant à Auguste Comte, qu'une différence, importante par ses conséquences mais laissant intact le principe épistémologique. L'être privilégié qui réunit en lui opération et structure, condition d'objet et nature de sujet, apparaît dans l'individu chez Kant et dans la communauté humaine pour Auguste Comte. Mais dans le positivisme comme dans le criticisme, la rencontre d'une spontanéité et d'une objectivité est exceptionnelle. Et cette exception signifie source de normativité, rationalisée dans la systématique de ses conséquences, mais plus haute que toute objectivité et que toute subjectivité dans son origine pure et sublime. Dans le criticisme comme dans le positivisme, la rencontre réflexive de l'opération et de la structure s'effectue hors de toute science particulière, car toute science est objective, toute science est l'application de la spontanéité opératoire d'un sujet à la manifestation phénoménale d'un objet structuré, elle a comme condition de possibilité l'application de cette spontanéité opératoire à cette nature structurée. Il résulte de ce postulat épistémologique que le domaine de la finalité rencontre, apparente ou réelle, d'une opération et d'une structure, se situe hors du domaine des sciences particulières. La critique du jugement ne se confond point avec la critique de la raison pure. Tel est le bilan épistémologique du criticisme et du positivisme, deux formes de l'objectivisme phénoméniste. Kant n'aurait pu traiter de la cybernétique qu'en la situant dans la critique du jugement. Car elle porte précisément sur la rencontre d'une opération et d'une structure, tantôt dans l'objet artificiel, tantôt dans l'être naturel. Or, la cybernétique veut se présenter comme science. L'apparition de la cybernétique impose à l'épistémologue un choix. Se condamner à considérer la cybernétique comme une rêverie esthétique sur des thèmes scientifiques, ou modifier l'axiomatique de l'objectivisme phénoméniste. Si la cybernétique est une science, il faut admettre que l'objet ne manifeste pas seulement une structure dans le déterminisme des phénomènes qui s'enchaînent, mais qu'il possède réellement, en lui-même, un certain nombre d'opérations. La cybernétique serait la connaissance de ces opérations objectives, et deviendrait ainsi le pendant antithétique des sciences structurales particulières, comme la physique, la chimie, l'astronomie. Elle serait bien une science, si l'on entend par science connaissance précise d'un être, mais elle serait la connaissance du réel saisie d'un point de vue opposé au point de vue de l'objectivisme phénoméniste exprimant les conditions de validité des sciences structurales particulières, comme, par exemple, la science de Newton. La cybernétique, science des opérations objectives, supposerait alors non plus un sujet connaissant inventeur d'opérations comme l'opération mathématique chez Kant ou Auguste Comte, mais un sujet connaissant inventeur de structures, grâce auquel il pourrait théorétiser les opérations objectives en les traduisant en structures, comme Newton théorétise les structures naturelles en les traduisant en opérations mathématiques, dans la formule exprimant la gravitation. La cybernétique, étude d'opérations, serait le contrepoids des sciences qui étudient les structures. Elle ne serait pas un résumé ou une généralisation des résultats de ces sciences, mais plutôt leur réciproque. Toutes les définitions qui ont été données jusqu'à ce jour de la cybernétique désignent les cybernétiques particulières, réciproques de telle ou telle science structurale, plutôt que la cybernétique universelle. L'étude de la quantité d'informations est une branche de la cybernétique,
comme l'étude des mécanismes téléologiques, ou encore celle des relations d'asservissement et de commande. La théorie de l'information étudie comment une structure déterminée, par exemple celle des mots constituant un message, est transformée par une opération déterminée en une autre structure équivalente à la première ou d'un niveau d'information plus bas, c'est-à-dire incapable de se retransformer intégralement en la première structure, par exemple une série temporelle de signaux télégraphiques. La théorie de l'information n'a donc pas directement pour but d'étudier l'information, mais les opérations particulières qui transforment une information en une autre espèce d'information. Codage, chiffrage, déchiffrage, modulation, démodulation, théorie du bruit de fond, conversion du signal sinusoïdal en signal par impulsion. Elle invente une hypothèse sur la nature de ces opérations qui transforment réellement un type d'information en un autre type d'information, et cette hypothèse est une structure. Ici, c'est la notion de négentropie, aussi irrémédiablement structurale que le second principe de la thermodynamique, énonçant l'irréversibilité des transformations des différentes espèces d'énergie en énergie calorifique. Aussi, la cybernétique ne médite point sur la forme. Elle ne remplace pas l'esthétique, mais sur les transformations qui interviennent dans un système considéré du point de vue de la quantité d'informations. De même, l'étude du mécanisme téléologique et de la réaction étudie la manière dont la structure initiale d'un système est modifiée par une réaction, simple ou complexe, d'amplitude, de sens et de phase déterminée. La cybernétique étudie ici non pas la structure d'un système, sinon elle se confondrait avec l'électronique ou la neurologie, mais l'opération par laquelle une certaine structure initiale est transformée en une autre structure par son propre fonctionnement. Ici encore, la cybernétique, pour théorétiser cette opération transformatrice d'une structure en une autre structure, invente une hypothèse structurale. Elle définit un relais, un intégrateur, un modulateur. Il est ainsi parfaitement naturel que la nécessité d'une théorie nouvelle se soit fait sentir dans les domaines de transition entre les sciences structurales déjà établies. Une interprétation de cette nécessité dans une épistémologie conforme au criticisme et au positivisme consisterait à penser que la cybernétique est comme une grande hypothèse explicative qui vient recouvrir de son unité théorique des sciences particulières jusqu'à ce jour trop peu développées pour autoriser une généralisation. Mais, si la définition que nous avons proposée de la cybernétique est exacte, nous ne devons pas considérer la cybernétique comme une grande hypothèse scientifique qui viendrait unifier un vaste domaine naturel objectif. La cybernétique ne joue pas par rapport à la neurologie, à la théorie des transmissions, à la psychologie, à la théorie des machines à calculer, des automates, des amplificateurs, des régulateurs, des transformations sociales le rôle que l'hypothèse de Newton a joué pour l'astronomie et la mécanique. En fait, chaque cybernétique est l'étude spéciale d'un type particulier d'opération, sans que l'on puisse préjuger de la possibilité d'unifier complètement les différentes cybernétiques. Ces sciences nouvelles peuvent seulement, pour le présent, être désignées par le domaine d'observation où elles prennent naissance, et qui sont tous, nécessairement, une relation entre deux domaines structuraux, physico-chimie, psychophysiologie, relation de l'homme à une machine, d'un système nerveux au monde extérieur. Mais on ne doit jamais postuler qu'une relation entre deux domaines structuraux est un domaine structural. La cybernétique psychophysiologique peut exister et être valable sans supposer qu'il existe un domaine objectif commun à la structure de la conscience et à la structure organique, et que la cybernétique étudierait. Car la cybernétique a précisément pour tâche d'étudier l'opération ou les opérations par lesquelles la structure consciente se convertit en structure physiologique, et la structure physiologique en structure consciente, sans supposer une troisième structure intermédiaire, ou une structure unique supérieure dont toutes deux dépendraient et qu'elles exprimeraient.
Si la cybernétique prend la valeur d'un instrument de synthèse, c'est dans la mesure où, au-dessus des cybernétiques particulières déjà élaborées, elle pourra édifier une théorie grâce à une universalisation des formules particulières valables dans chaque cybernétique particulière. La cybernétique théorique jouera le même rôle que la théorie électromagnétique de la lumière lorsque Maxwell réunit ainsi en une même grande hypothèse les lois particulières des phénomènes électromagnétiques. De même que Maxwell fit une invention opératoire en complétant l'une des équations jusque-là admises par le terme qu'il nomma « courant de déplacement » pour pouvoir exprimer la conservation de l'électricité, de même, une théorie cybernétique tend à se créer, en complétant les formules de chaque cybernétique particulière par une structure capable d'universaliser le système des formules en le rendant valable pour toutes les cybernétiques particulières, et en ouvrant peut-être à la cybernétique un domaine nouveau, comme Maxwell ouvrit à la physique électromagnétique celui des ondes électromagnétiques jusqu'ici nommées lumière et s'étendant jusqu'aux ondes plus tard nommées hertziennes. La seule ambiguïté, que l'épistémologie se doit de faire disparaître en expliquant son origine, provient de ce que les cybernétiques particulières ont existé pendant longtemps sans être reconnues comme telles lorsque le mot de cybernétique a été prononcé. La nécessité d'une cybernétique générale, d'une théorie cybernétique, au-dessus de ces cybernétiques particulières, étudiant chacune un type d'opération particulier, se faisait sentir. Quand Norbert Wiener a prononcé dans l'été 1947 le mot de cybernetics, la psychophysiologie, la physico-chimie, la sociologie, la théorie des machines à calculer et des automata existaient déjà. Un certain hasard peut-être a présidé au baptême de la théorie cybernétique. Le Kybernet pilote est, certes, un homme dont l'art consiste à convertir la vision d'une structure, position actuelle du navire par rapport à la ligne à suivre, en une autre structure, coïncidence de ces deux axes, grâce à la médiation d'opérations variées. Le pilotage est par ailleurs un cas intéressant de relation entre une structure mentale et une structure objective, et l'image du pilote en son navire, avec la différence qu'elle présente par rapport à la liaison de la conscience au corps propre, a paru doué d'un grand pouvoir expressif. Enfin, le pilotage se prête bien à l'automatisme et à la réalisation d'un mécanisme téléologique. De plus, Norbert Wiener voit dans ce mot une allusion étymologique au titre du premier ouvrage de cybernétique, celui de James Clerk Maxwell sur les governors, c'est-à-dire sur les régulateurs automatiques. Cependant un mot comme alagmatique, théorie des conversions serait plus universel et engloberait, par exemple, une étude comme celle des opérations par lesquelles on peut traduire un texte d'une langue en une autre. D'autre part, dans l'introduction de l'ouvrage intitulé Cybernetics, Norbert Wiener indiquant les conditions et circonstances dans lesquelles est née la théorie cybernétique, parle du « no man's land » qui sépare des disciplines voisines comme la neurophysiologie, l'étude des dispositifs électriques et électroniques, la sociologie, et il déclare avoir souhaité la naissance d'une doctrine unique instituant un vocabulaire et des notions bien définies. Usant d'une métaphore, il compare ce « no man's land » à la contrée de l'Oregon lorsqu'elle fut pour la première fois envahie par des colons de différentes origines et nationalités. Chaque lieu, chaque chose y avait reçu plusieurs noms, les lois et les coutumes étaient un mélange incohérent. Or, cette métaphore semblerait indiquer que, pour Norbert Wiener, la théorie cybernétique a bien un domaine objectif nouveau à conquérir, domaine jusqu'ici peu étudié parce que situé entre les terrains bien délimités des spécialités scientifiques déjà établies. Mais y a-t-il en fait un domaine de la théorie cybernétique? Si cette région a été dédaignée par cette avide colonisation intellectuelle qu'est la science, n'est-ce point plutôt parce que cette région n'est réellement pas différente de celle dans lesquelles le physicien, le neurologue, l'électronicien sont déjà établis? À notre avis, elle serait plutôt un point de vue complémentaire sur le même monde. Il est fort important de remarquer, en effet,
que ce no man's land que prétend réglementer la théorie cybernétique est déjà situé entre des disciplines qui étudient des opérations de conversion. Peut-être ces disciplines sont-elles aussi empiriquement réparties que le furent jadis les branches de la physique, classées d'après l'organe des sens qui délimitait leur domaine expérimental, acoustique, optique. Il se peut de même qu'il faille pendant quelque temps encore désigner les branches de la cybernétique par le domaine de sciences structurales qui leur sert de terrain d'étude. Théorie des cerveaux-mécanismes, de la transmission de l'influx nerveux, mais la théorie cybernétique, au lieu de chercher à découvrir un domaine nouveau à côté de la psychophysiologie ou de l'électronique, devra chercher à inventer une notion structurale nouvelle permettant de fonder une alagmatique universelle. On peut fournir 2 preuves secondaires à l'appui de cette thèse épistémologique concernant la nature de la connaissance cybernétique, et ces 2 preuves conduisent à modifier les postulats de l'objectivisme phénoméniste. La première preuve sort de l'approfondissement du terrain du no man's land, présenté comme la terre promise de la cybernétique. Norbert Wiener définit en effet ce terrain comme un territoire commun à plusieurs sciences. Mais en fait, la description qu'il en donne montre qu'il est un terrain méthodologique et non un terrain objectif. Si la machine à calculer peut être comparée à un calculateur humain, ce n'est pas parce qu'un domaine objectif, naturel ou artificiel, renferme simultanément ces 2 êtres, mais parce que la méthode par laquelle on établit les règles d'une opération mentale juste et celle par laquelle on prédétermine le fonctionnement valide d'une machine à calculer entretiennent entre elles des rapports de corrélation technique, qui sont de nature opératoire. Comme le montre M. Couffignal, la machine à calculer n'est pas une imitation de l'homme. Elle ne fait pas les mêmes opérations que lui par des voies identiques ou analogues, mais par des voies équivalentes et différentes. La machine n'est pas un être artificiel imitant structuralement l'homme, mais bien un dispositif capable de remplacer l'homme en remplissant une fonction déterminée. Équivalence des fonctions constituées par des opérations différentes, telle est la relation qui existe entre l'homme et la machine. Le terrain cybernétique est en premier lieu technique, et non point scientifique. La science détermine des structures objectives en inventant des opérations, alors que la technique produit des opérations en inventant des structures. Une machine est une structure capable d'accomplir une série déterminée d'opérations. La finalité, conçue comme sens opératoire d'une structure, est donc une relation fondamentale de toute technologie. La théorie cybernétique, expression d'une technologie réflexive, est donc par nature tournée vers l'étude du mécanisme téléologique. Si cette thèse est exacte, nous comprenons pourquoi la cybernétique est née entre les sciences établies, dans les rapports occasionnels ou accidentels que ces sciences entretiennent entre elles. Car ces rapports sont techniques. La physiologie nerveuse rencontre la physiologie non comme théorie structurale mais comme servante occasionnelle capable de construire un appareil remplaçant une partie déficiente du système nerveux, ou reproduisant in vitro et par des moyens électroniques ce que le physiologiste étudie in vivo. La physiologie demande à l'électronique d'utiliser sa connaissance des structures physiques pour produire une opération qui n'est ni proprement physique ni proprement physiologique, mais qui est commune au fonctionnement d'une structure physiologique et d'une structure physique. Quand l'expérimentateur de physiologie nerveuse demande à l'électronicien de construire un pacemaker, il ne précise pas si la base de temps variable et la forme d'onde des potentiels doit être produite par des tiratrons ou des tubes à vide montés en oscillateurs de relaxation. Il fournit seulement un certain nombre d'indications optatives sur l'effet à obtenir, et en donnant à son collègue quelques électrocardiogrammes pris à diverses phases de l'expérience. La communication entre 2 sciences est donc asymétrique et pragmatique, et c'est cette communication que réfléchit la cybernétique. Car, de même que le criticisme et le positivisme déterminent les conditions de validité de la connaissance objective par un rapport complémentaire de la structure de l'objet et de la structure du sujet,
La réflexion cybernétique détermine les conditions de possibilité de cette technique interscientifique par un rapport analogique des opérations de l'une et de l'autre des sciences mises en relation. Le lien technique entre les sciences est un lien opératoire. Il porte sur l'universalité d'un ordre opératoire, et élabore des concepts nouveaux, que l'on peut nommer concepts de technologie générale. Une pareille entreprise intellectuelle élève donc la technique au niveau d'une connaissance intellectuellement valable. On doit en effet distinguer entre la technique utilitaire, qui n'a pour but que d'utiliser les sciences pour produire un effet souhaitable selon des normes sociales ou affectives dans une entreprise industrielle, et la technique interscientifique, guidée par une normativité scientifique. Cette technique à l'usage des sciences n'est pas différente des sciences elles-mêmes. Elle est constituée par les services qu'une science peut rendre à une autre en conservant toute sa rigueur et sa fermeté structurale. Elle institue une symbiose opératoire entre deux savoirs structuraux. La technique intrascientifique devient ainsi une opération commune à deux sciences objectives, et la cybernétique est la théorie systématique de l'ensemble formé par ces opérations communes. Auguste Comte laissait hors de sa classification les sciences appliquées, et de fait, le faible développement des techniques interscientifiques au début du XIXe siècle autorisait une pareille exclusion, légitime pour les techniques extrascientifiques. En ce temps, les techniques interscientifiques se réduisaient à peu près aux opérations de mesure convenant à chaque science particulière. Presque toutes les techniques se situaient hors des sciences structurales. Elles appliquaient les sciences à la vie pratique, mais n'étaient point nécessaires à l'exercice de la pensée scientifique. Au contraire, l'interdépendance opératoire des sciences actuelles, accentuée par le progrès de la spécialisation, a donné à la technique interscientifique une telle importance dans l'élaboration intellectuelle d'une connaissance que l'existence préalable d'une telle technique doit être inscrite dans l'axiomatique qui définit les conditions de validité d'un savoir particulier. La technique interscientifique a bien un rôle de médiation, mais ce rôle ne se réduit pas à la seule médiation instrumentale. La médiation instrumentale se double d'une médiation axiomatique. Car chaque science fournit aux autres non point seulement une information objective ou des instruments de mesure, mais un certain outillage conceptuel sous forme de types d'opérations et de définitions qui peuvent être transportés d'un domaine à un autre. Dès lors, la notion même de vérité scientifique se transforme et se complète. La technique interscientifique recèle une vérité complémentaire de la connaissance des vérités objectives particulières. Elle constitue un système des opérations qui s'ajoute au système des structures. À la technique mathématique de la mesure, instrument intellectuel validé par le criticisme et le positivisme, s'ajoute une technique opératoire nouvelle, apportant avec elle une normativité propre, et qui continue l'opération de mesure par une opération génétique réelle. L'objectivisme phénoméniste voyait dans l'introduction de la mesure mathématique le critère de la pénétration de la pensée scientifique dans un domaine. Une nouvelle épistémologie, postérieure à l'examen de la pensée cybernétique, peut définir par l'introduction de la cybernétique dans un domaine l'accès de ce dernier à un nouveau niveau scientifique. Nous ne craignons pas de dire, en ce sens, que l'entrée de la théorie cybernétique dans la psychologie ou la sociologie marque l'accès de ces dernières au niveau d'une connaissance valable. Car il est peut-être des disciplines qui sont nécessairement cybernétiques, parce qu'elles ont à définir non une structure mais une opération. Nous croyons que la psychologie et la sociologie sont de cette espèce. Elles n'ont, jusqu'ici, réussi à exister de manière rigoureuse que sur les terrains limitrophes de leur propre domaine, comme la psychophysiologie, la psychophysique, la psychosociologie, la sociogéographie ou la géopolitique. Tous ces noms composés indiquent que ces sciences étudient en fait une opération de médiation, en déterminant la nature et les modalités d'un métaxou. Jusqu'à ce jour, la sociologie a étudié le rapport de la société avec les autres réalités sans étudier scientifiquement la société elle-même,
et la psychologie a étudié le rapport de la conscience avec les autres réalités sans pouvoir définir la psyché elle-même. On peut penser que la théorie cybernétique permettra à la psychologie et à la sociologie d'abandonner définitivement le mimétisme stérile des sciences objectives structurales pour entrer dans leur voie véritable, l'étude du psychique et du social, c'est-à-dire des modes opératoires purs. Définitivement placées hors de l'objectivisme phénoméniste, ces deux disciplines constitueront les branches les plus riches de la recherche cybernétique, à cause du haut degré de complexité des opérations qu'elles auront à étudier. La seconde preuve que les conditions de naissance de la cybernétique apportent à cette thèse épistémologique réside dans le climat humain des rencontres où son idée a été conçue. Des réunions régulières groupaient en un symposium hebdomadaire de jeunes savants de diverses spécialités. Ingénieurs, spécialistes d'électronique, psychiatres, neurophysiologistes, et finalement mathématiciens comme Norbert Wiener lui-même. La conversation suivait généralement un exposé non sur le résultat des recherches de chacun, mais sur les méthodes employées dans la recherche, le sens critique le plus aigu, et la contradiction franche et loyale était de rigueur, les idées malvenues, l'excessive complaisance envers soi-même se trouvaient exorcisées. Telle était l'admirable catharsis, selon les termes mêmes de Norbert Wiener, que ces réunions opéraient sur les esprits des chercheurs enfoncés dans leurs spécialités respectives. Une telle condition communautaire, d'une communauté intellectuelle tout animée du dynamisme de la recherche, est nouvelle dans l'histoire de la pensée cybernétique. Elle désigne et définit une conscience intellectuelle collective, sans laquelle peut-être la réflexion cybernétique ne saurait naître. Car ces hommes avaient entre eux un seul lien analogique. Leur commun désir de connaître, leur commune participation à la recherche scientifique. Il se peut que la cybernétique diffère des sciences structurales comme la société diffère de l'individu. L'épistémologie critique et positiviste est une épistémologie du savant solitaire, l'épistémologie cybernétique, celle de l'équipe scientifique. De ce point de vue-là encore, nous saisissons l'opposition de ces deux épistémologies. De même que la théorie mathématique est le système opératoire de la science individuelle, la cybernétique apparaît comme le système opératoire du sujet collectif. Les sociologues, les psychologues et les logiciens semblent avoir admis définitivement que la véritable pensée rigoureuse ne saurait être que la pensée individuelle. Peut-être cette illusion individualiste est-elle le principe, dans l'épistémologie comme dans l'axiologie, du criticisme et du positivisme. La naissance de la cybernétique semble montrer au contraire que le sujet connaissant peut être une société, et que l'unité du je peut être une unité fonctionnelle aussi bien qu'une unité individuelle transcendante ou empirique. L'unité d'une société de sujets peut n'être pas absolument empirique. S'il en allait réellement ainsi, nous devrions reconnaître que la moitié seulement de la science et la moitié de l'épistémologie ont été définies jusqu'à ce jour. Une nouvelle époque scientifique serait en train d'apparaître, dans laquelle les normes mêmes de la connaissance seraient modifiées, avec une nouvelle logique et une nouvelle axiologie. Le sujet individuel serait remplacé par l'équipe de savants de spécialités différentes, et cette science collective emploierait l'ensemble de concepts et d'opérations cybernétiques au lieu et place des concepts et opérations mathématiques. Telle est la donnée de base qu'une sociologie de la connaissance définit au seuil d'une épistémologie de la cybernétique. Tandis que dans la science individuelle employant la méthode mathématique le principe d'identité et le principe du déterminisme fondent l'adéquation de l'opération de connaissance et de l'objet connu, dans la science collective au contraire le principe d'équivalence et de convertibilité d'une opération en une autre opération fonde la légitimité d'une induction analogique semblable à celle qu'opère la théorie cybernétique. Dès lors, le devoir de l'épistémologie est de distinguer ces deux types de sciences, afin qu'à aucun moment une induction cybernétique ne puisse être confondue avec une induction déterministe. L'induction cybernétique ne suppose pas l'identité de structure des êtres qu'elle réunit, mais seulement l'équivalence fonctionnelle de leurs opérations.
Nous ne pouvons donc accorder aucune valeur au sentiment de scandale apparent devant le progrès de l'induction cybernétique. Quand la cybernétique réunit dans sa démarche inductive la phénoménologie d'une maladie mentale et la phénoménologie du fonctionnement d'un amplificateur à relais électroniques, elle n'affirme pas que la structure de l'esprit et la structure d'un appareil composé de conducteurs, de résistance, de capacité, d'impédance sont les mêmes. Elle déclare seulement que l'opération du fonctionnement pathologique de l'esprit et l'opération de l'amplificateur dont la contre-réaction ou la réaction positive produisent une auto-oscillation sont les mêmes parce qu'elles sont fonctionnellement équivalentes. Cette équivalence fonctionnelle signifie analogie opératoire, l'analogie étant une identité de rapport et non un rapport d'identité. Elle suppose donc que la même opération humaine pourra obtenir dans l'un et dans l'autre cas deux résultats analogues. Le trouble mental et l'auto-oscillation pourront être arrêtés par des procédés fonctionnellement équivalents. Une baisse de tension d'alimentation de l'amplificateur arrête l'oscillation parce qu'elle diminue le gain total de ses étages. De même, la lobotomie arrête un trouble de pathologie mentale en diminuant la rapidité de la relation entre les différentes aires du cerveau. Les effets de ces deux actes sont fonctionnellement analogues, un affaiblissement du niveau de fonctionnement. De l'analogie opératoire sort une idée normative qui a une valeur scientifique. Si par exemple le théoricien de l'information remarque que l'auto-oscillation d'un amplificateur peut être supprimée par des moyens qui ne compromettent pas le fonctionnement de l'amplificateur, par exemple une diminution des couplages inductifs ou capacitifs ou par impédance commune d'alimentation entre les différents étages, ou encore par une modification de la phase de la réaction, il jugera ces moyens préférables à celui qui nie la finalité interne du mécanisme amplificateur, à savoir la diminution du taux d'amplification. De même, si le psychiatre peut découvrir une méthode curative qui, à l'inverse de la lobotomie, ne consiste pas à nier la finalité interne de l'être vivant en paralysant partiellement son fonctionnement par une destruction, il la jugera préférable. Ainsi, toute cure psychanalytique peut être dite supérieure à la lobotomie, car elle est comme un nouveau réglage de l'esprit qui ne détruit pas sa finalité. La méthode cybernétique aboutit donc à une doctrine des valeurs. Le criticisme ou le positivisme ne peuvent aboutir à une doctrine scientifique des valeurs, parce qu'on ne peut passer de l'objet, saisi comme phénomène dans l'objectivité de l'observation, à l'intériorité dynamique d'une norme. Il y a un saut absolu du domaine de l'être au domaine du devoir-être, quand l'être est défini objectivement comme un terme inerte. La rencontre de l'objectivité et du dynamisme n'engendre la normativité que dans les cas privilégiés de l'humanité ou du sentiment du respect. Au contraire, dans la théorie cybernétique, la normativité est omniprésente. Elle est identique au niveau d'information. Une opération est préférable quand elle produit un niveau d'information plus haut. Il est possible d'entrevoir comme un prolongement de la cybernétique une axiologie unipolaire, uniquement positive, sans présence aucune d'un terme négatif, conforme à l'axiologie platonicienne, et refusant tout manichéisme. La lutte, devenue traditionnelle, de la science positive et de la théorie des valeurs serait ainsi remplacée par la découverte d'une véritable adéquation de la connaissance axiologique et de la connaissance cybernétique, parachevant ainsi l'intention fondamentale de Spinoza. Éthique et politique serait l'expression axiologique de la psychologie et de la sociologie. La cybernétique serait une axiologie universelle et deviendrait un instrument pour l'unité du savoir et de l'action. La condition technique et collective de la pensée cybernétique prend alors tout son sens en face d'une préoccupation normative. De même que la pensée cybernétique est pensée d'une collectivité intellectuelle portant sur des opérations et dégageant une normativité, la pensée positiviste est pensée d'un individu portant sur des structures. La pensée positiviste est inspirée par une normativité inhérente à la méthode mathématique, elle va de la normativité à la pensée objective structurale. Au contraire,
La pensée cybernétique n'est pas inspirée par une normativité déjà contenue dans une axiomatique opératoire et un système de mesure, mais elle part des sciences structurales et objectives, et conduit à l'avènement d'une normativité qui apparaît au terme de la réflexion. C'est pourquoi, par ce caractère encore, la pensée cybernétique est bien complémentaire à la pensée positive, elle suit le cheminement inverse. Le cycle entier des sciences est parcouru lorsque la connaissance a passé de la normativité initiale des mathématiques à la normativité finale de la réflexion cybernétique par l'intermédiaire des sciences de la structure et des sciences de l'opération. Tel est le long détour par lequel la pensée exacte va du normatif restreint au normatif universel. La cybernétique de Norbert Wiener est ainsi une mathématique des opérations. Au lieu d'être préalable au développement des sciences objectives, elle est postérieure à celles-ci. Par ailleurs, elle traduit une normativité inhérente aux opérations qu'elle théorétise, plutôt qu'elle n'impose une normativité a priori aux sciences dont elle serait l'instrument. Les mathématiques, qui apparaissent aux savants comme un instrument donné, sont peut-être elles-mêmes le fruit d'une théorétisation antérieure. La métrétique des idées nombres, telle que l'envisage Platon et telle que nous pouvons la connaître à travers les livres M et N de la métaphysique d'Aristote, semble bien exprimer, chez son auteur ou ses auteurs, un effort de théorétisation des opérations du devenir. Alors que Platon avait d'abord opposé la rationalité contemplative de la connaissance des structures à la pure irrationalité de la Genesis et de la Phthora, la recherche d'une connaissance exacte du devenir par le Métrion montre, dans la fin de la République et dans les lois, la découverte d'un nouveau mode de connaissance et d'une nouvelle normativité. Quand la métrétique des philosophes remplace la contemplation des idées archétypes, la norme du antin des keis feugènes, entendez ekais feugènes, s'évader d'ici là-haut, théétet. 176a est remplacé par en tout éto athanatisain, en toi tétoi athanatisain, s'immortaliser dans le mortel, le sensible. L'isolement des idées archétypes devient participation des idées nombres. Le dynamisme du mouvement astral est l'image mobile de l'éternité, et non un pur devenir. Après la période du dualisme socratique qui oppose la science d'Anaxagore à la préoccupation toute normative de la vie intérieure et du salut individuel, Platon découvre la relation profonde de la connaissance vraie et de la normativité authentique. Les mathématiques sont devenues instruments de purification et moyens de connaissance. En même temps, la préoccupation du salut individuel est remplacée par celle de l'équilibre de la cité. Enfin, la recherche solitaire des essences particulières fait place à l'emploi de la méthode paradigmatique dans la découverte de la vérité. La dialectique culmine comme moyen de découverte d'une relation par un groupe d'esprits, communauté vivante du symposion de la pensée. La méthode est d'autant plus dialectique qu'elle est moins maïeutique, car la maïeutique fait sortir la connaissance de la mise en question, et de la mise à la question, d'un être individuel, tandis que la dialectique fait apparaître la vérité par l'opération commune et symétrique de plusieurs interlocuteurs. La maïeutique ne suppose que le couple dissymétrique de l'interrogateur et de l'interrogé, de l'accoucheur et de l'accouché. Or, il semble que Platon ait suivi un itinéraire qui l'a porté d'une normativité initiale à une normativité finale à travers le long détour ten-makran-odon, ten-makran-odon, physique, épistémologique et critique du timé, du théétet et du sophiste. La normativité initiale est individuelle comme l'éthique, transcendante comme le mysticisme contemplatif. La normativité finale est universelle comme la politique, immanente comme le devenir. Dans l'intervalle, Platon a rencontré les mathématiques éléatiques et la physiologie ionienne. Science subtile de la mesure, connaissance des opérations du devenir, voilà l'instrument de connaissance et l'objet à connaître. La métrétique philosophique est l'application de la méthode éléatique à la fousie des Ioniens, théoriciens du devenir. Le sujet connaissant et agissant redécouvre un sens à l'objet sensible saisi dans son devenir,
L'objet, devenu cité, n'est plus seulement une occasion de réminiscence, mais une fin de l'action collective. La pensée réfléchissante se légitime et découvre sa propre normativité en se replaçant dans cette cité qu'elle fuyait d'abord. C'est la cité qui élève le philosophe pour qu'il soit magistrat et qu'il gouverne. La pensée philosophique n'est plus un avènement spontané. Elle a son rôle éminent dans le devenir, car le philosophe doit être roi, ou le roi philosophe. Or, il y a quelque chose du tempérament éléatique dans le dualisme kantien et positiviste. Le primat des mathématiques, le formalisme méthodologique rigoureux, la séparation entre l'ordre du relatif et l'ordre de l'absolu sont communs à ces deux systématiques. Pour les éléates, les physiologues ioniens étaient des visionnaires comme, pour les positivistes, les auteurs de grandes théories dites métaphysiques. Pour Kant, il n'y a pas d'intuition intellectuelle, comme, pour Parménide, il n'y a pas de connaissance véritable du devenir. La physique devient le discours trompeur de l'opinion. Les éléates ont tranché osperpelekis, osperplekes, comme par un coup de hache, entre la connaissance de l'être et la connaissance du devenir, comme quand entre le noumen et le phénomène. Et la science est toujours restée en quelque mesure éléatique. Les atomistes Leucippe et Démocrite ont monnayé l'être éléatique. L'atome de Lucrèce est fragment d'être inerte, immuable. La permanence substantielle de l'atome est plus réelle que tout devenir, pure rencontre temporaire, pure suite d'assemblages hasardeux et périssables. Il n'y a devenir que du composé, et le composé est marqué d'une fondamentale inconsistance ontologique. L'opération, qui fait partie du devenir, est ainsi déclassée par rapport à la structure, caractéristique de l'être. Même quand le mécanisme cesse d'être un atomisme pour devenir un géométrisme avec Descartes, il conserve son éléatisme dualiste qui coupe l'apparence de la réalité comme l'accident de la substance et le devenir de l'être. L'analyse du morceau de cire dans les méditations renferme toute une épistémologie éléatique. Contre cette épistémologie éléatique, la métrétique des idées nombres réagissait en retrouvant la voie ouverte par les physiciens d'Ionie, et oubliée chez Anaxagore. On doit regretter qu'Aristote ne nous livre quelques documents sur la métrétique platonicienne que par les allusions assez malveillantes de la métaphysique. Car il serait du plus haut intérêt de connaître entièrement cette doctrine ésotérique grâce à laquelle Platon déterminait la structure de la cité idéale, la durée de la grande année, et toutes les principales opérations du devenir. Mais il importe de bien comprendre que cette préoccupation métrétique a fait de Platon le prince de la pensée politique, et lui a donné la plus riche postérité de rois, de tyrans, de dynastes et de législateurs que le monde méditerranéen ait jamais connu. Cette philosophie académique que la tradition considère volontiers comme à part du monde et en marge de l'histoire s'est manifestée comme la plus efficace de toutes les pensées politiques, à tel point elle recélait une richesse normative. Dans une autre voie, la pensée de l'Académie s'est tournée, avec Aristote, vers la connaissance du devenir biologique et de l'opération fondamentale du vivant, la tendance. Le vitalisme, la méditation de la finalité, transmis par l'encyclopédie aristotélicienne au monde médiéval, sont restés en attente comme un autre lot du lointain héritage ionien, en dehors des prises de l'éléatisme. L'éclipse que toute doctrine du devenir a connue dans les sciences à partir du XVIIe siècle avec la montée de la pensée déterministe et mécaniste était sans doute nécessaire pour que la science exacte pût se constituer. Mais on ne peut oublier que l'héritage des physiologues ioniens, cultivé une seule fois par Platon et Aristote, est tombé en friche depuis, a conservé toute sa fertilité. Si le terrain du mécanisme déterministe offre des signes d'épuisement, manifeste ses limites, la pensée scientifique peut se tourner à nouveau vers l'analyse du devenir. C'est bien d'une conversion qu'il s'agit, et la cybernétique marque le début de ce mouvement. Mais comme on ne peut aller au vrai qu'avec l'âme tout entière, la cybernétique doit être une reprise universelle du travail scientifique, non une série de remarques marginales annexées aux sciences déjà instituées. La cybernétique, pour être valable,
doit d'abord s'universaliser. Plutôt que de définir d'abord ses limites, il faudrait fonder son unité intrinsèque en lui donnant une méthode. Or, si l'ouvrage de Norbert Wiener, Cybernetics, publié en 1948, a bien, historiquement, la valeur d'un nouveau discours de la méthode, il n'en a pas, doctrinalement, l'unité interne, on saisit, sur de brillants exemples, à quelle préoccupation répond la cybernétique, mais la méthode cybernétique n'y est point définie. Dans le discours de la méthode, au contraire, ou plutôt dans les fragments qui le suivent, il y a des exemples de l'application de la méthode cartésienne, sur la dioptrique et les météores, mais, avant cette démonstration par l'exemple, il y a une définition des règles de la méthode et une affirmation de leur universelle valabilité. Nous croyons donc que l'œuvre la plus urgente que réclame la nouvelle théorie cybernétique est l'édification d'une logique cybernétique, que l'on peut nommer une alagmatique générale. Or, les plus beaux ouvrages qui viennent de paraître sur le point de vue de la cybernétique cherchent au contraire à fonder un certain nombre d'alagmatiques particulières. Tel est l'ouvrage de Pierre de Latil sur la pensée artificielle, qui envisage un aspect seulement de la cybernétique, à savoir l'opération de la pensée. De même, Norbert Wiener utilise déjà la méthode cybernétique dans l'ouvrage intitulé Cybernétique et Société. Pourtant, même si la tentation est forte de mettre de suite en œuvre la pensée cybernétique avant d'avoir entièrement pris conscience de sa méthode, l'enjeu d'une pareille prise de conscience serait grand, et dépasserait de beaucoup l'épistémologie. Il est d'ordre métaphysique, comme tout véritable problème intéressant la théorie de la connaissance. En effet, si la cybernétique, théorie de l'opération, vient apporter un complément à la science positiviste et analytique des structures, il restera à prévoir la relation de la cybernétique à la science positiviste. Quand la cybernétique aura créé un ensemble de notions permettant de penser les modes variés de l'opération, leurs formes et leurs relations mutuelles, nous aurons deux visions du monde des objets naturels ou artificiels, deux types de connaissances adéquates chacune à certains emplois. Mais il sera impossible de penser la cybernétique dans l'axiomatique positiviste, et le positivisme dans l'axiomatique cybernétique. Chacun de ces ensembles épistémologiques sera incapable de contenir l'autre. C'est pourquoi le développement de la cybernétique appelle une troisième discipline, synthétique celle-ci, capable de définir une axiomatique universelle renfermant la relation des axiomatiques positivistes et cybernétiques. Définir une axiomatique universelle est accomplir un acte logique qui suppose un correspondant ontologique. Postuler qu'il existe une axiomatique commune à la science de la structure et à la science de l'opération, c'est supposer qu'il y a des réalités dans lesquelles se réunissent structure et opération. Cette troisième discipline, synthèse de la cybernétique et du positivisme, ne sera pas seulement une axiologie du savoir mais aussi une connaissance de l'être. Elle définira la relation réelle de l'opération et de la structure, les conversions possibles de l'opération en structure et de la structure en opération, ainsi que les états d'association et de dissociation de l'opération et de la structure dans un même système. Telle sera la portée de la discipline, indissolublement scientifique et philosophique, que nous avons nommée alagmatique. Action et connaissance, ontologie et axiologie sont restés des termes séparés depuis l'Antiquité gréco-latine. Le criticisme et le positivisme laissent subsister cette coupure. La cybernétique, par la conquête brutale et parfois confuse qu'elle opère des domaines du savoir, ne donne pas de critères réflexifs assez nets pour édifier une théorie axiontologique. La cybernétique, dans son induction opératoire, reste aussi abstraite que le positivisme dans son induction structurale. Tant que la définition d'Aristote restera vérifiée, il n'y a pas de science de l'être individuel, ontologie et axiologie resteront séparées. Ce n'est pas une formulation du système structural ou une définition d'un schématisme opératoire qui réunira en les rapprochant ontologie et axiologie. Une axiologie sans être est comme une ontologie sans valeur. Or,
de même que la structure de l'objectivisme phénoméniste n'a pas de spontanéité. De même, l'opération de la cybernétique n'a pas de support. Il ne lui sert à rien de recéler une intense normativité hiérarchique, car cette normativité n'a pas de point d'application. Elle ne pourrait aboutir qu'à un pragmatisme abstrait. Norbert Wiener, avec une remarquable honnêteté d'esprit, a senti cette impossibilité de franchir l'intervalle entre une normativité opératoire et l'être auquel elle s'appliquerait, et dont la structure n'est pas définie dans cette normativité, ce qui jetterait dans l'arbitraire. Cette idée est exprimée dans les dernières lignes de Cybernetics. L'application de la normativité à un être existant ne peut être faite après coup, lorsque la structure et l'opération sont déjà définies à part l'une de l'autre. Une troisième discipline, la lagmatique, capable de saisir l'être avant toute séparation de l'opération et de la structure, dans cet état d'indivision qui caractérise l'individualité, et de montrer comment l'état syncrétique se transforme par un acte en un état analytique où il y a distinction de l'opération et de la structure, complémentairement étudié par le positivisme et la cybernétique, définira l'état syncrétique de l'être comme un état axiontologique. Une pareille connaissance sera objective sans être phénoméniste. On pourra, à cause de son caractère réflexif, la nommer philosophique, mais on devra, en raison de ses origines et de sa portée, la définir comme théorie scientifique. Alors sera terminé le long détour par lequel la pensée scientifique et la pensée réflexive, la doctrine de l'être et la doctrine des valeurs se sont écartées l'une de l'autre pour accomplir solitairement une longue route historique. Cet élargissement du sens de la science, après l'épreuve dialectique du passage par la cybernétique, négation du positivisme phénoméniste, et cet approfondissement du sens de la réflexion philosophique, après l'épreuve dialectique du passage par la phénoménologie des valeurs, négation d'un déductivisme ontologique des normes, introduira à un avènement du savoir synthétique axiontologique. Une nouvelle encyclopédie en compréhension, remplaçant l'impossible encyclopédie en extension que la philosophie demande à la science pour fonder la réflexivité, réunira ces deux disciplines nées d'une même souche. Étude de quelques problèmes d'épistémologie et de théorie de la connaissance. Note pour un cours d'épistémologie. Non daté. Un nominalisme et réalisme. Conceptualisme et idéalisme. Il convient de mettre sur le même plan les notions de nominalisme et de réalisme, d'une part, et celles de conceptualisme et d'idéalisme, d'autre part. Nominalisme désigne un système, une théorie de la connaissance, où les notions communes, c'est-à-dire les notions de genre et d'espèce chien, cheval, rocher, s'appliquant à plusieurs individus, sont considérées comme ne recouvrant aucune réalité. Comme, cependant, ces notions possèdent une certaine signification, puisqu'elles sont comprises, le système nominaliste concède l'existence d'une réalité très minime correspondant à ces notions, celle du nom, physiquement prononcé, de souffle de voix ébranlant l'air, flatus voci. Réalisme désigne le système opposé au nominalisme. Les notions communes que nous avons dans l'esprit correspondent à des réalités indépendantes de nous, stables, antérieures à toute énonciation et supérieures à la connaissance que le sujet en prend. Ainsi, les idées platoniciennes sont indépendantes du souffle de voix correspondant à leur nom, indépendantes aussi de la connaissance que nous en prenons. Elles ont un rôle dans l'être, modèle copié par le démiurge informant le chaos avant d'avoir un rôle dans la connaissance humaine. Le rôle des dans la connaissance est conditionné par le rôle primitif qu'elles ont joué comme archétype du monde. C'est parce que l'âme en sa réalité est sœur des idées, Adelpheton et Eden, que le savoir est possible par redécouverte de la contemplation des idées. L'objet réel ne joue qu'un rôle accessoire de condition. Les contradictions du sensible mettent à la question Basanisain, l'âme qui est obligée de s'élever du sensible à l'intelligible, c'est-à-dire qui remonte des sensations causées par l'objet à l'archétype de l'objet sensible. Or, cet archétype, qui est une eido, est plus réel que l'objet sensible.
La connaissance, en passant du sensible à l'intelligible, passe d'un degré inférieur de réalité à un degré supérieur de réalité, comme de l'ombre d'un objet à l'objet lui-même. Les différents degrés de la connaissance, dans la dialectique ascendante, sont les saisies successives des degrés de plus en plus haut de la réalité, depuis le reflet des objets sensibles jusqu'au terme suprême inconditionnel, enipodeton, qui éclaire les idées comme le soleil éclaire les objets sensibles, et se trouve au-delà même de l'être, epekina terausia, au-delà de l'essence et de l'existence. Le progrès de la connaissance, dans le réalisme, suppose un étagement des degrés de la réalité, rattachés entre eux par une loi soit de procession, Plotin, soit d'analogie structurale par imitation, Platon. Sans cet étagement, le progrès de la connaissance ne serait pas possible. Conceptualisme et idéalisme sont des termes qui se rapportent au contraire non à la portée de la connaissance, désignant ou ne désignant pas une réalité indépendante d'elle, mais à la manière dont la connaissance est donnée à l'homme, au sujet, ou acquise par lui. Selon le conceptualisme, la connaissance est acquise progressivement par le sujet, généralement selon un processus d'abstraction et de généralisation. L'abstraction est l'acte par lequel le sujet retire de l'ensemble concret, concretum signifie, d'un seul bloc constituant chaque objet un certain nombre de qualités ou caractères semblables à des qualités ou caractères qui peuvent être retirés d'autres objets. Ainsi de tout cheval on peut retirer le caractère d'avoir des sabots, de toute vache, celui d'avoir un pied bifide. La généralisation est l'acte par lequel on rassemble en une notion commune, nommée aussi concept parce qu'elle est le conceptum, le résultat du rassemblement, tous les caractères qui sont communs à une classe d'êtres concrets. Ainsi, on forme le concept de cheval en ne conservant pas la couleur de chacun des chevaux, puisqu'elle n'est pas la même que celle de tous les autres chevaux. Mais on conserve le fait d'avoir 4 pieds monongulés, des dents constituées d'une certaine façon, et généralement tout ce qu'on nomme les caractères spécifiques du cheval. La connaissance par abstraction et généralisation accepte donc un certain déficit, une certaine perte au moment de la généralisation. On ne peut retenir les caractères individuels, par exemple le fait que tel cheval est boiteux ou a un pelage constitué de telle manière originale, on peut encore moins retenir ce qui fait l'historicité de l'être individuel. Du concept, on ne peut redescendre à l'individu. C'est pourquoi Aristote, définissant la connaissance par l'usage des concepts, affirme qu'il n'y a pas de science de l'individu, parce qu'il n'y a de science que du général. Pour épuiser tous les caractères d'un individu, la connaissance devrait être infinie. Par ailleurs, pour que la connaissance par abstraction et généralisation soit possible, il faut que l'objet dont on part au moyen de la sensation et de la perception, contienne réellement en lui tout ce que la connaissance trouvera, tout ce qui sera le contenu de la représentation, donc du concept. C'est pour cette raison qu'Aristote suppose que la structure, elle, eido d'une chose, au lieu d'être extérieure à une chose comme chez Platon, transcendance de l'idée, est intérieure à la chose, immanente à elle, critique de la théorie des idées séparées, dans la métaphysique, livre M et N, argument du troisième homme. Ce type de connaissance semble avoir été particulièrement fourni à Aristote par l'histoire naturelle, historia, recherche qu'il pratiquait, étant fils de médecin. Aristote a constitué un des premiers musées. Lorsqu'Alexandre, son élève, avançait vers l'Inde, il dépêchait à l'arrière des courriers pour rapporter à Aristote les plantes et les animaux inconnus qu'il rencontrait pour la première fois. Généralement, la connaissance par concept est rattachée à une représentation inductive du savoir, donc à un certain empirisme. L'empirisme est la doctrine qui affirme que le contenu du savoir est implicitement contenu dans l'expérience, c'est-à-dire dans la rencontre, généralement sensorielle et perceptive, du sujet et de l'objet. L'empirisme est un génétisme, c'est-à-dire une doctrine selon laquelle le savoir est progressivement formé, construit, bâti, et non un inéisme, c'est-à-dire une doctrine qui affirme que le savoir est déjà implicitement contenu,
est tout entier donné dans l'esprit qui n'a plus qu'à l'expliciter. Exemple. La monade de Leibniz contient tout ce qu'elle sera un jour, dès l'instant de sa création. Mais tout génétisme n'est pas nécessairement empiriste, car il peut y avoir une genèse par déduction à partir de principes innés, comme les vraies et immuables natures de Descartes. Exemple. L'idée d'espace est innée en nous, mais non pas les théorèmes de mathématiques. L'empirisme est un génétisme des principes mêmes du savoir. L'idéalisme s'oppose au conceptualisme en affirmant que la connaissance est donnée tout entière d'emblée par la saisie d'une structure toute faite, complète, et qui peut être contemplée. L'idée n'a pas besoin d'être construite par le sujet, comme le concept. Le concept résulte d'une certaine activité opératoire du sujet qui abstrait, généralise, rassemble des caractères. Le concept se forme en l'homme, il est imparfait comme l'homme et relatif à son activité opératoire. Il peut être refait de temps à autre s'il a été mal construit. Les représentants de l'empirisme logique américain nomment de nos jours le concept un construct, ce qui affecte le savoir d'une certaine relativité, et peut même conduire au scepticisme. L'idée, extérieure et supérieure à l'homme, possède une stabilité et une majesté qui donnent au savoir un caractère absolu. Chez Platon, l'idée est considérée comme extérieure au sujet. L'âme est cependant sœur des idées. Chez Descartes, qui est idéaliste pour les vraies et immuables natures, les principes de la connaissance, ou encore idées innées, innées en nous, innata in nobis, les idées sont dans le sujet. Plus exactement, dans l'idéalisme cartésien, il n'y a aucune distance entre le sujet et l'idée. L'étendue, qui est une idée innée, est en même temps et sans aucune distinction l'espace réel qui constitue les choses. On peut dire que le sujet touche de la pensée l'espace réel. Il n'y a pas deux espaces, l'espace concret réel et le concept d'espace dans l'esprit. Il n'y a qu'un seul espace, l'étendue réelle étant aussi l'espace géométrique tel qu'il est pensé. D'où l'absence de doute et l'absolue certitude des mathématiques, autorisant la déduction constructive qui passe de la géométrie à la mécanique, de la mécanique à toute la physique car toute la physique est mécanique, et de la physique à la biologie car la biologie elle-même est mécaniste. La distance entre l'âme et l'idée, chez Platon, n'autorise la déduction qu'après la dialectique ascendante. Chez Descartes, la déduction est possible après le doute méthodique. On pourrait cependant faire une réserve, concernant l'idéalisme de Descartes, sur le cogito. Le cogito n'est pas une idée, une vraie et immuable nature au sens cartésien. Il est une véritable épreuve, et une construction, une expérience non sensorielle en même temps que la découverte d'une réalité. Il y a ici un mode de connaissance, celle par laquelle on saisit le cogito, qui dépasse à la fois l'idée et le concept. Comme le concept, le cogito apparaît dans une certaine opération, celle du doute, de la mise en question de la pensée par elle-même dans sa validité. Comme l'idée, le cogito fournit sans aucune relativité ni induction, ni abstraction, ni généralisation, un modèle de savoir inconditionnel qui sert à la fois de principe de réalité et d'étalon de vérité dans toute la déduction ultérieure. C'est donc plutôt un troisième genre de connaissance, supérieur à la connaissance par idée et à la connaissance par concept, qui est donné dans le cogito. Un tel genre apparaît aussi chez Spinoza. Il existe lorsque toute distance et toute distinction entre l'objet et le sujet se trouve abolie, amor intellectuali dei. Le nominalisme est presque toujours conceptualiste. Il existe sous deux formes, la forme ancienne, du Moyen Âge, sortant partiellement de la doctrine d'Aristote, et la forme moderne, Poincaré, le roi, dite du nominalisme scientifique, et visant à montrer que la science n'est qu'un langage bien fait, n'ayant pas une portée par rapport au réel lui-même. Le nominalisme scientifique se double en général d'un certain pragmatisme. La science ne vise pas une réalité, qu'elle ne peut connaître, mais seulement l'utilité. Elle est faite d'un ensemble de concepts permettant d'obtenir des résultats pratiques pour l'action, de véritables recettes d'action. Cette doctrine, chez le roi,
sort partiellement de l'attitude de Bergson considérant la science comme fille de l'homo faber, c'est-à-dire liée aux techniques. Le réalisme peut ne pas être idéaliste. Il peut y avoir un réalisme de la sensation, comme on le trouve chez Épicure, estimant que les intuitions sensibles sont fondées dans la réalité, réalisme des qualités sensibles, Lucrèce. Mais il peut y avoir un réalisme idéaliste. La connaissance atteint la réalité, c'est le réalisme, et cette réalité, prise au suprême degré, est l'idée, réalisme idéaliste. Un cas tout particulier est fourni par Berkeley. Berkeley est idéaliste et pourtant n'est pas réaliste. C'est même à partir de lui que idéalisme s'est opposé à réalisme. En effet, Berkeley déclare que esse percipi vel percipere être, c'est être perçu ou percevoir, il n'y a donc que Dieu et le sujet, d'où ce que l'on a nommé l'acosmisme, absence de monde, de Berkeley. Le mot de réalisme pourrait pourtant être encore employé ici, puisque la représentation renvoie bien à une réalité, à savoir Dieu. Mais il est vrai que cette réalité, ne se distinguant pas de la représentation à titre d'objet ou de sujet, ne correspond pas à ce qu'on entend habituellement par réalité. 2 examens critiques. Ces définitions supposent toutes que la connaissance aussi bien que la réalité se trouve composée de termes isolés et stables. Chaque concept est un élément stable du discours et de la représentation, comme chaque chose réelle est supposée exister à titre d'élément stable et substantiel du monde. Le monde du savoir et le monde de l'être sont mis en relation terme à terme. Or, rien ne prouve que la structure du réel et la structure de la représentation puissent être ainsi considérées. La première critique de la connaissance consisterait peut-être à refuser un anthropomorphisme ou un biomorphisme fondamental, supposant que tout l'être est individué. Car on peut se demander ce qu'est une chose, et ce qu'est une notion. La relation entre le connaissant et le connu est supposée postérieure à toute individuation. D'où des difficultés comme celle du rapport du sujet transcendantal au sujet empirique. Mais si la connaissance était contemporaine de l'individuation du connu et de celle du connaissant, le problème serait changé. Il n'y a pas seulement, en effet, des figures structurales du savoir et de l'être, mais aussi un fond du savoir et un fond de l'être, c'est-à-dire des fonctions de totalité. La critique de la théorie de la connaissance que Bergson a faite, découvrant des modes continus et dynamiques du connaître et de l'être, la durée, le mouvant, la réalité psychique, la réalité vivante, les caractères esthétiques, la charité est encore trop restreinte. Il faudrait se demander si toute connaissance ne tire pas son origine d'une relation entre le connaître et l'être antérieure à l'individuation de l'un comme de l'autre. Ce n'est pas seulement le mouvant, comme être, et l'intuition, comme mode de connaître, qui sont des continus que l'on ne peut fragmenter parce que leur essence est d'être continu ou appréhension du continu par la continuité du processus d'appréhension. Même les concepts séparés et les réalités séparées peuvent partir d'une réalité préalable non individuée. En supposant que l'espace et la matière sont part extra part, tandis que la durée est continue, Bergson a parfaitement montré que la théorie de la connaissance devait être corrélative non pas seulement d'une théorie de l'être, réalisme ou non-réalisme, mais d'une théorie de la structure de l'être, en relation avec une théorie de la structure du connaître et de la relation, au sein de l'être, entre le connaissant et le connu. Il faudrait une ontologie préalable à toute théorie de la connaissance. L'hypothèse structurale qui oppose le continu et le discontinu, le statique et le dynamique, réduit peut-être à 2 termes extrêmes toute la richesse des degrés possibles entre continuité et discontinuité, c'est-à-dire toutes les différentes structures possibles de l'être et du connaître. Il resterait à étudier le relativisme, qui est une tentative pour trouver un moyen terme entre le nominalisme et le réalisme, et aussi entre l'idéalisme et le conceptualisme. Kant a fait en quelque manière la synthèse entre l'empirisme et le rationalisme, c'est-à-dire, en fait, entre le nominalisme empiriste, nommé scepticisme à cause de la méthode employée, de Hume, et le réalisme idéaliste de Wolff,
inspiré de celui de Leibniz. En séparant la sensibilité de l'entendement, Kant a rendu impossible la continuité de l'abstraction et de la généralisation remontant de l'expérience sensible et construisant le concept. Il y a, pour Kant, des formes a priori, des structures déjà données avant toute expérience, à la fois dans la sensibilité, faculté d'avoir des sensations des sens externes ou du sens intime, dans l'entendement et dans la raison, sous forme de principes régulateurs qui sont les idées, n'ayant pas de rôle constitutif des principes de l'entendement, mais jouant un rôle normatif. Toutefois, ces structures a priori ne peuvent atteindre une réalité. Elles n'ont pas d'objet, elles ne fournissent que des formes sans matière. Pour cette raison, l'intuition intellectuelle, connaissance par l'idée, étant impossible, la métaphysique est impossible. Par ailleurs, l'expérience ne fournit pas des structures. D'elle-même, elle ne peut conduire à des concepts. Le donné sensible, pure matière, a besoin des formes a priori de la sensibilité, espace et temps, des structures de l'entendement et même des idées de la raison pour pouvoir être pensée et donner la science. Il faut la sensibilité, mais elle ne suffit pas, il faut l'idée, mais elle ne suffit pas, c'est de la rencontre de la matière donnée par la sensibilité et seulement par elle, et de la forme, condition a priori de la connaissance, contenue dans le sujet, que sort la connaissance. Ainsi, la physique vient de la rencontre de l'expérience sensible et de la pensée mathématique, comme le montre l'exemple de la découverte de Newton. L'exemple de Newton a beaucoup frappé Kant. La découverte de la loi de la gravitation universelle constituait en effet une synthèse impressionnante qui réunissait sous une même formule, F égale mm, d2, la loi du mouvement des plus grands astres et celle de la chute des plus petits corps. Newton montrait que Hume n'a pas complètement raison en son scepticisme. La physique est possible. Le résultat de ce double conditionnement de la connaissance, d'une part par l'expérience, qui est toujours sensible chez Kant, et par les conditions a priori, d'autre part, est que la connaissance n'est ni purement nominale ni totalement réaliste. Elle atteint quelque chose du réel, puisque les conditions a priori s'appliquent au contenu de l'intuition sensible, mais elle ne l'atteint que relativement, puisque la matière fournie par l'intuition sensible est informée par les structures constituant les conditions a priori de la connaissance, et existant déjà au niveau de la perception, espace et temps, forme a priori de la sensibilité. Du monde réel, constitué de noumènes, c'est-à-dire des réalités qui pourraient être connues de manière absolue si l'intuition intellectuelle existait, ce qui n'est pas, nous ne connaissons que les phénomènes, c'est-à-dire la manière dont se manifestent à nous les réalités absolues à travers les conditions a priori de la connaissance. Dans l'empirisme et l'apriorisme idéaliste, il n'y a qu'une seule condition de la connaissance. La force et la clarté soit de la saisie sensible, vividness de la sensation dans l'empirisme anglais, soit de la saisie intellectuelle par intuition. Clarté et distinction de l'idée chez Descartes comme par exemple de l'idée d'espace servant de fondement à la géométrie. Chez Kant au contraire, il y a deux conditions simultanées de la connaissance, puisque celle-ci résulte de la rencontre et de la convenance mutuelle d'une forme et d'une matière, d'une intuition, toujours sensible et a posteriori, et d'une structure, toujours a priori, et que Kant nomme généralement concept, alors que selon la tradition il devrait plutôt employer le terme d'idée, puisque ces structures a priori ne sont pas formées par le sujet par rassemblement de caractères résultant de l'abstraction et de la généralisation. Kant évite probablement le terme d'idée parce qu'il veut exclure la notion d'intuition intellectuelle. Idée signifie primitivement forme vue. Le résultat de ce double conditionnement est que la connaissance est relative. Elle n'atteint pas l'absolu, comme le prétendait la métaphysique, mais elle n'est pas non plus pure flatus voci. La connaissance valable est celle qui résulte de la rencontre de l'intuition et du concept, au sens kantien du terme, différent de celui du conceptualisme. Toute intuition sans concept est confuse, tout concept sans intuition est vide, dit Kant. En raison de ce double conditionnement de la connaissance,
Il n'y a plus chez Kant le sentiment qu'il faut préserver la pureté de la connaissance en restant près de son point d'origine, sensible dans l'empirisme, intelligible dans l'idéalisme rationaliste. Lucrèce et Hume veulent que la connaissance soit le moins élaborée qu'il se peut, parce qu'elle perd en richesse et en réalité lorsqu'elle gagne en abstraction et en généralité. Pour Hume, les concepts abstraits ne sont que des fantômes, scepticisme. Pour Milbranch, il faut préserver la pureté de la saisie des archétypes dans l'intellect divin, par la vision en Dieu, obtenue au moyen de cette prière intellectuelle qu'est l'attention. L'empirisme se garde comme d'une souillure de l'abstraction du concept, tandis que l'idéalisme rationaliste et réaliste se garde de la même façon de toute intervention des sens, donc de l'abstraction et de la généralisation montant de l'expérience par intuition sensible. Il y a donc, en chacune de ces doctrines, une seule source de la connaissance. Au contraire, chez Kant, il y a deux sources de la connaissance. Ceci fait que l'élaboration de la connaissance est proscrite dans l'empirisme ou dans le rationalisme idéaliste, parce qu'elle éloigne des sources de l'intuition, sauf chez les cartésiens, qui ont trouvé dans la déduction de type mathématique un transfert d'évidence qui permet de ne pas s'éloigner des principes saisis par intuition intellectuelle. Dans ces doctrines, la rencontre du sensible et de l'intelligible n'est pas considérée comme féconde, le mixte est générateur d'illusions et d'erreurs. Tout au contraire, chez Kant, la connaissance qui proviendrait d'une seule source est sans valeur, puisqu'elle est confuse ou vide. C'est la médiation, le travail d'élaboration de l'a posteriori par l'a priori, du sensible par l'intelligible, terme non kantien, qui donne à la connaissance sa validité. De cette nécessité du caractère mixte de la connaissance résulte sa relativité. La connaissance ne représente pas le réel tel qu'il existe en lui-même de manière absolue, mais tel que le sujet le saisit à travers ses structures a priori. La connaissance est moyenne entre le vide du conceptualisme et l'absolu de l'idéalisme, elle est relative. Le criticisme kantien peut donc être considéré, en tant que théorie de la connaissance, comme un certain dualisme soucieux de saisir le caractère mixte du savoir, alors que le nominalisme pur et l'idéalisme pur sont des monismes, ne retenant qu'une seule source du savoir. C'est le schème illémorphique qui a permis à Kant de combiner ensemble les deux sources du savoir. On pourrait se demander si le schème illémorphique, d'inspiration aristotélicienne et par conséquent empirique, puisque tiré de l'observation des êtres vivants, peut être pris comme principe général de l'interprétation du processus de toute connaissance. De fait, les aspects les moins contestables du relativisme kantien sont ceux qui concernent l'étude des formes extrêmes des conditions du savoir, la sensibilité et l'entendement. Par contre, les formes et activités médiates, comme l'imagination, sont beaucoup plus difficiles à saisir et à justifier, elles ont gêné Kant. C'est là une conséquence générale du schème illémorphique, modèle relationnel qui met en pleine lumière les termes de la relation, mais non le centre actif de la relation. Toute activité relationnelle interprétée au moyen du schème illémorphique est bien élucidée en ces termes extrêmes, mais manifeste une zone centrale obscure. Dans la théorie kantienne de la connaissance, cette zone obscure est celle de l'imagination. Un relativisme différent de celui de Kant, et presque contemporain, est celui du positivisme Turgot puis, essentiellement, Auguste Comte, vers 1830 à 1845, le positivisme a tiré son modèle de connaissance valide des sciences de la nature, et a voulu l'étendre aux sciences de l'homme. Auguste Comte fonde la sociologie et le positivisme, comme le kantisme, comporte un refus de la métaphysique et de l'intuition intellectuelle. Mais, alors que le kantisme effectue une critique de la connaissance en se servant du schème illémorphique, le positivisme a recours à une étude génétique, c'est-à-dire à une histoire de la formation de la connaissance valide, la connaissance scientifique positive.
Le positivisme étudie la connaissance en se plaçant essentiellement au point de vue des modes d'explication. Il y a 3 étapes successives de la connaissance. L'étape théologique, explication des phénomènes par l'action d'un agent. Anthropomorphisme, l'étape métaphysique, explication des phénomènes par une force ou une entité cachée, au-dessous des phénomènes, comme la gravité, ou la tendance à monter vers le haut. Cette étape est en progrès sur la précédente, car, au lieu de nécessiter une explication particulière pour chaque phénomène particulier, elle explique un grand nombre de phénomènes par le même principe. Par exemple, la flottaison de tous les corps légers est expliquée par la légèreté. L'abstraction et la généralisation sont un premier classement, une première généralisation de l'univers, permettant l'observation. Enfin, l'étape positive du savoir est celle qui cherche l'explication d'un phénomène dans un autre phénomène. La cause d'un phénomène est un autre phénomène qui est antécédent constant et inconditionnel du premier. La notion de cause, au sens de cause profonde et productrice, comme l'entité métaphysique, virtus dormitiva, tend à être remplacée par celle de loi, qui est la formule d'une succession de phénomènes. L'explication positive est donc une explication en surface, allant d'un phénomène à un autre phénomène, sans s'élever au-dessus des phénomènes comme l'explication théologique ou sans creuser au-dessous pour trouver une influence occulte comme dans l'explication métaphysique. Dans ces conditions, l'explication positive renonce à quitter le plan des phénomènes. Elle ne vise pas la saisie de l'absolu. De cette limitation du savoir au savoir scientifique phénoméniste est sorti l'agnosticisme du milieu et de la seconde moitié du XIXe siècle, Taine, Littré, Renan, opposé à toute intention métaphysique, forme moderne du scepticisme, et regrettant cette limitation du savoir, ce qui donne à l'agnosticisme une tournure pessimiste que le positivisme proprement dit ne comporte pas. L'insuffisance majeure de ce résumé de théorie de la connaissance consiste en ce que seule la connaissance théorique y a été envisagée. Il faudrait examiner aussi le nominalisme, le conceptualisme, l'idéalisme relativement à l'ordre éthique. Jusqu'au cartésien, la connaissance éthique est généralement liée à la connaissance théorique, et la théorie de l'action suit les mêmes voies que celle du savoir. Mais à partir de quand intervient une disjonction? Le relativisme de la connaissance, chez Kant, n'est nullement étendu à la théorie de l'action. La morale est au contraire le seul biais par lequel quelque chose d'absolu peut être, sinon saisi, tout au moins postulé, par exemple la croyance en l'immortalité de l'âme. La métaphysique est la conditio essendi de la morale, mais la morale est la conditio cognoscendi de la métaphysique. Dans la morale, il n'y a plus relativité, parce qu'il n'y a plus nécessité de la corrélation entre deux sources, matérielle et formelle, a posteriori et a priori. Le respect est bien à lui seul fondement de la morale. Sans doute, les conditions formelles interviennent. La raison cherche ce qui doit être respecté, et ne trouve rien de plus respectable qu'elle-même, dans le sujet et dans les autres sujets, ce qui fournit la règle du respect de la personne humaine, considérer la personne humaine comme une fin et non comme un moyen, ce qui est l'impératif catégorique, autrement dit inconditionnel, c'est respecter la raison en soi et en autrui. Des règles comme celle de la véracité absolue découlent de ce respect de la raison. Agis de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en règle universelle. La raison est en effet exigence d'universalité. Or le mensonge n'est pas universalisable, car le mensonge ne peut exister que comme exception sur un fond de croyance à la véracité, ce qui impliquerait une règle morale se contredisant elle-même. De même, dans le positivisme, la relativité du savoir n'empêche pas que l'objet de la sociologie, à savoir l'humanité, ne soit pris pour fondement de la morale. L'amour de l'humanité, altruisme, mot créé par Auguste Comte, est nécessité par la connaissance, due à la sociologie, de la solidarité humaine, solidarité actuelle entre les différents individus au sein de la société, et solidarité successive des différentes générations. Tout dans le catéchisme positiviste sort du fait que la sociologie, science qui pourtant en principe, comme les autres,
devrait être phénoméniste et par conséquent relative, propose un équivalent éthique de l'absolu, l'humanité devant l'individu. Cette humanité, actuelle et successive, est comme un Dieu pour l'individu. Il faut donc dire que le relativisme kantien ou positiviste introduit une disjonction entre le régime de la théorie de la connaissance et celui de la théorie de l'action. Cette disjonction s'est maintenue jusqu'à nos jours, on la rencontre dans le pragmatisme, dans l'utilitarisme, et même dans l'existentialisme. Le marxisme aussi accepte cette disjonction. En conclusion, il semble possible d'affirmer qu'aucune théorie de la connaissance ne peut être faite sans être en même temps une théorie de l'être, et même une théorie de l'action. Mais jusqu'à ce jour toutes les doctrines donnent le primat à l'un de ces aspects, et lui subordonnent les autres. Histoire des sciences, et histoire de la pensée préparatif de cours, non daté. On peut considérer de manière globale la pensée scientifique comme spontanée par rapport aux lettres, mais comme guidée par l'antériorité des techniques et des religions. Les sciences jouent ainsi le rôle d'un point cardinal. Tant qu'un schème ou une intuition sont restés techniques ou religieux, ils ne pénètrent pas directement dans une civilisation. Ne pouvant s'intégrer à une culture, une exception serait peut-être à faire pour la période contemporaine, les techniques commençant à promouvoir une technologie qui a le pouvoir de forger des concepts ayant valeur normative et qualité de paradigme. Au contraire, les schèmes techniques et les intuitions religieuses peuvent s'intégrer à la culture quand ils ont donné naissance à un système scientifique. C'est généralement par l'intermédiaire de la réflexion philosophique que cette pénétration s'effectue. Lorsqu'elle est effectuée, elle peut se borner à un simple retentissement, soli prudum. Le zénith, Hugo. Plein ciel, ou avoir une action récurrente sur les sciences elles-mêmes par un retour sous forme de mythologie et de modifications techniques. Renan élabore la mythologie de l'être surhumain obtenu par sélection, Deva. Parenthèse fermante. Les formes institutionnelles d'enracinement de la recherche scientifique dans un groupe social sont régies par cette mythologie et cette technologie latente, d'où l'intérêt présenté par l'étude de l'élaboration de la pensée philosophique et littéraire inspirée par le développement des sciences. C'est l'étude des voies régulatrices de récurrence dans un groupe humain. Comme toute récurrence, celle-ci s'effectue avec un certain retard, ce qui fait que la puissance régulatrice peut porter sur une phase de développement des sciences très différente de celle qui a suscité l'action directe sur la pensée philosophique, littéraire, esthétique. La première phase de développement des sciences modernes est celle des sciences du monde inerte. On peut considérer qu'elle s'étend de la découverte du principe de gravitation universelle par Newton jusqu'à celle de la théorie électromagnétique de la lumière par Maxwell, de l'infiniment grand aux limites microscopiques de l'infiniment petit, tout un domaine a été parcouru et théorétisé. Ce qui importe en effet pour le retentissement de la pensée scientifique sur le développement de la pensée philosophique et littéraire, c'est l'apport, par la science, de nouvelles visions du monde, plus que de nouveaux principes d'explication, qui restent généralement incompréhensibles pour le public, alors que les intuitions d'ensemble rencontrent d'autres intuitions déjà constituées, intuitions religieuses. La pensée philosophique, directement sensible à cet aspect représentatif, accuse plutôt que la pensée littéraire ou esthétique une découverte scientifique. La pensée littéraire et esthétique ne prend généralement conscience de l'existence d'une science qu'à partir du moment où ce nouveau type de pensée s'est traduit par des applications qui frappent l'imagination. De là, elle remonte aux intuitions, enveloppées du prestige de leur retentissement pratique. La seconde époque du développement scientifique est celle des sciences de la vie, du milieu du XIXe siècle au début du XXe siècle. Le temps de latence de l'introduction de ces découvertes dans la pensée philosophique et littéraire est plus court que celui des sciences de la matière inerte, pour deux raisons. Les principes en sont moins abstraitement numériques, et restent plus près d'une intuition imaginative du monde, transformisme, une attente, dans le public cultivé, d'une révélation venant du progrès du savoir scientifique, avait déjà été suscitée par la première phase,
le positivisme avait frayé la voie au scientisme. La troisième phase, qui a commencé au début du XXe siècle par l'imagination des modèles d'atomes en termes de pensée réaliste et non nominaliste, le nominalisme est un moyen de défense du scientisme de l'époque précédente contre les nouveaux schèmes de pensée, se caractérise par la découverte des structures réelles de l'infiniment petit. Le monde de l'infiniment petit n'est ni inerte, ni vivant. Il est au-dessous de la dimension du vivant et de l'inerte, antérieure à la séparation entre édifices vivants et édifices inertes. C'est à partir seulement de l'ordre moléculaire que l'opposition entre la vie et la matière inerte est nette. Les grosses molécules cristallisables de virus filtrants concrétisent la limite. La pensée philosophique a commencé à réfléchir depuis 1924 environ sur les nouvelles visions du monde apportées par la découverte des structures microphysiques. Mais la pensée esthético-littéraire est encore hésitante, car les applications pratiques visibles ne datent guère que de 1944. Corrélativement et parallèlement à cette époque où les sciences semblent dépasser l'ancienne opposition de la matière inerte et de la matière vivante, cette dernière expression étant d'ailleurs peu satisfaisante, car la matière vivante n'est pas exactement la vie, de nouvelles techniques et une technologie plus vaste que les techniques particulières, techniques de l'information et de la régulation. Technologies cybernétiques couvrent elles aussi un domaine commun aux vivants et aux non-vivants. Il est à remarquer que, jusqu'à ce jour, il n'existe guère de liaison entre les sciences microphysiques et la cybernétique. Cependant des schèmes de pensée s'élaborent dans un domaine pré-vital et pré-physique. On ne peut savoir encore quel sera le retentissement de ces schèmes et de cette vision du monde en train de s'élaborer sur la pensée philosophique et sur les lettres. Mais il est hors de doute que c'est bien une vision du monde, saisie dans l'historicité essentielle de son devenir, que veut nous présenter la réflexion sur l'information. On peut donc penser que, comme les deux précédentes phases, la phase actuelle de développement des sciences retentira sur la pensée réflexive et esthético-littéraire. Sciences de la nature et sciences de l'homme. Cours de propédeutique donné à l'Université de Poitiers en 1962 à 1963. Sur une version, le titre est encadré des mentions. Projet d'encyclopédie génétique, étude génétique des modes du savoir. La rédaction du cours est conduite jusqu'à la période cartésienne seulement. Une version réduite a été distribuée sous forme polycopiée. Préface. Motif de l'étude génétique. Ce projet d'encyclopédie génétique est né des besoins d'un cours de propédeutique. Les généralités n'étant pas philosophiques, seul le caractère systématique d'une recherche pouvait donner à une étude d'initiation un sens sinon précis, tout au moins défini. Après la dialectique logique et le matérialisme dialectique, nous avons cherché un principe d'intelligibilité du développement de la pensée dans la notion d'interaction entre fonctions de l'organisme. Et ce développement se présente comme fait d'autant d'étapes stables qu'il y a de fonctions dans l'organisme, étapes que l'on peut nommer phases, parce qu'on peut les saisir comme des états définis, systématisés, compris entre des limites de temps correspondant à des conditions sociales, politiques, ethniques, économiques déterminées, à la façon dont un corps se présente entre certaines limites de température et de pression à la phase solide, liquide, ou de vapeur. Chaque phase correspond à la dominance de l'une des trois fonctions. Réception d'informations perceptives, antiquité, action, époque classique, accumulation d'énergie potentielle, époque moderne. L'étude du contenu systématisé des phases fera l'objet des trois premières parties du cours. Entre les phases d'équilibre stable interviennent comme modificateurs des conditions d'équilibre, créateurs de métastabilité, les processus de développement des modes non noétiques du savoir, préparant du dehors de la pensée systématisée des changements de structure qui émergent sous forme d'un nouveau système. Les trois types de potentialisation se distinguent des modes noétiques par le fait qu'ils existent comme réalité vécue par une grande masse d'hommes, sous forme non réflexive, et se propagent sans cesse pour passer nécessairement par la voie d'une systématisation réflexive.
Ils sont comparables aux espèces néoténiques qui se reproduisent sans passer par la phase adulte, alors que les modes noétiques ne peuvent se propager qu'après avoir atteint leur plein développement, ce qui les fixe et les limite. Ces modes néoténiques et non noétiques de la pensée, préparateurs de crise, furent d'abord les arts antiques, puis la religion chrétienne, enfin les techniques modernes. Après l'étude des trois modes non noétiques, art, religion, technique, nous esquisserons une axiomatique organologique destinée à rendre compatibles en fin de genèse les modes noétiques et les modes non noétiques. Cette axiomatique devra rendre compte autant que possible de l'universalité des modes humains et naturels d'être, pour conduire à une encyclopédie génétique. Introduction à l'étude comparée des sciences de la nature et des sciences de l'homme. Savoir, action, motivation, phase du devenir et fonction d'organisme. Nous partons de l'hypothèse suivante. Le savoir est soumis à genèse, et le processus de genèse se caractérise essentiellement ici par l'apparition de phases en nombre égal aux fonctions fondamentales de tout organisme vivant, fonctions qui existent de façon indépendante des différents degrés de complexité de l'organisation. Réception d'informations, ou savoir, effet moteur transformant le milieu en réponse à des stimulations internes ou externes, ou de façon entièrement spontanée, agir, et enfin constitution de réserves énergétiques libérables dans l'action, soit directement comme énergie motrice, alimentation, soit indirectement comme mise en œuvre première d'une commande agissant par relais, motivation. Chaque phase du développement du savoir reflète et exprime la dominance de l'une de ces trois fonctions, et opère sous son égide la systématisation unifiante des trois fonctions de l'organisme. Dans le monde où est née notre civilisation, la première dominance fut celle du savoir, dans l'Antiquité, la seconde fut celle de l'agir, à l'époque classique, et la troisième celle du pouvoir, à l'époque moderne. L'époque antique est ainsi nécessairement moniste dans la recherche des principes d'intelligibilité. L'époque classique, reprenant le système antique d'intelligibilité par la dominance de l'information à travers le nouveau principe de l'intelligibilité par le schème d'action, a fondé une axiomatique dualiste. Enfin, l'époque moderne, ayant devant elle deux principes d'intelligibilité à inclure dans un plus vaste ensemble sous l'égide du dernier principe, a été conduite à une axiomatique dialectique, arrangement ordonné de trois termes hétérogènes selon un rapport contenant savoir, action, et pouvoir. Monisme, dualisme, trialisme sont les trois étapes nécessaires de la genèse du savoir relative aux modes organisés de l'être. Le savoir antique saisit syncrétiquement l'homme et la nature. L'agir classique les oppose comme des substances, comme la liberté et la nécessité. Le pouvoir moderne les pose en présence l'un de l'autre dans un jeu de force et d'interaction. La saisie antique s'opère sur un terrain philosophique, la saisie classique sur un terrain scientifique, la saisie moderne sur un terrain technologique. Permettant de relativiser le sens de chacune des trois étapes, cette doctrine de la genèse du savoir, rendant compte des étapes par les fonctions dont elles sont la saisie successive alors que l'être comme organisme les possède simultanément, conduit à affirmer que le savoir relatif à l'homme doit être à la fois philosophique, scientifique et technique, et à accorder une égale portée aux intuitions de la philosophie présocratique ionienne, aux principes de la méthode cartésienne, et au schème de la dialectique hégélienne ou marxiste. Cette doctrine cherche une connaissance des êtres organisés qui soit à la fois philosophique, scientifique et technologique, et qui réunissent en une axiomatique plus vaste les systèmes monistes, dualistes et dialectiques. Elle demande à la théorie de l'information et à la cybernétique contemporaine des principes d'intelligibilité qu'elle espère capables d'amorcer cette synthèse. En effet, s'arrêter à la troisième étape, celle du pouvoir, ce serait accepter comme un absolu une des trois dominances fonctionnelles possibles, ayant un sens relatif à un processus de développement. Or, un processus de développement doit s'achever en reprenant complètement toutes les phases,
sans accorder de privilège au principe découvert dans la dernière, qui est ici celui de la dialectique triadique. La connaissance du développement génétique doit conduire à une saisie unifiée d'un système polyphasé de réalité, ce caractère polyphasé étant la traduction relativisée de la dialectique triadique donnée comme absolue dans la troisième phase de développement. Un développement conduit à un déphasage, mais le déphasage n'a une fonction génétique que s'il conserve un caractère cyclique, impliquant fermeture. Le savoir de la réalité humaine n'est donné qu'au bout du cycle, comme saisie polyphasée. 2. Phase et crise, esthétique, religion, technique, pouvoir de changement de phase. Le passage à la seconde phase a été rendu possible par l'éthique séparée du savoir sous forme de religion, d'abord sotériologique, ensuite institutionnelle, enfin casuistique et individualisée. Le passage à la troisième phase a été rendu possible par le développement séparé des techniques, individuelles ou artisanales, puis collectif. Et il serait peut-être possible de montrer que la nécessité de passer à un système post-dialectique du savoir sur l'homme vient du développement séparé des différentes espèces de pouvoir, politique, social, ethnique, technique, demandant une théorie générale des processus d'interaction, des actes de passage, et des modes d'équilibre, plus vaste que la biologie, et capable d'offrir une axiomatique commune aux sciences de la nature et aux sciences de l'homme. Si l'on se demandait comment le processus cyclique a pu être amorcé avant l'époque antique, nous songerions à chercher l'origine du premier mouvement dans la pensée et l'opération esthétique. Mode prénoétique et post-noétique, tendant à réapparaître comme catégorie majeure au terme du développement par phase, après être resté parallèle au développement comme catégorie mineure, dépositaire du continu, promesse d'état achevé. On peut nommer crise les modes axiologiques du développement, et considérer art, religion, et technique comme ayant pouvoir d'amorcer entre phases le basculement des états d'équilibre. Ces crises ont une fonction de métastabilité et entretiennent entre elles des rapports dialectiques. La distinction des sciences de la nature et des sciences de l'homme suppose un dualisme et correspond à la seconde phase. Elle n'est parfaitement adéquate ni à la première ni à la troisième phase. On trouve ses origines les plus nettes dans la crise axiologique qui a fait passer de la première à la seconde phase, c'est-à-dire dans le christianisme. En ce sens, l'époque classique incorpore autant de force du christianisme que de schèmes de l'Antiquité. Dans l'Antiquité, le lien qui unit le savoir portant sur la nature au savoir concernant l'homme est la relation analogique, autorisant l'emploi d'un mode paradigmatique de pensée. À l'époque classique, la corrélation analogique ne peut plus être employée, et l'homme se trouve scindé en res extensa comme corps nécessité et res cogitant comme action libre dont le principe est le vouloir, saisi comme acte constructif et autonormatif. Différents modes de corrélation entre âme et corps sont postulés, dont le plus simple et plus courant est le parallélisme. Enfin, la phase dialectique, sans retourner à la relation analogique antique, découvre entre homme et nature, comme entre organisme et milieu, un jeu complexe de processus d'interaction, rappelant la physique antique parce qu'ils sont un processus de genèse dans le temps, mais s'en écartant par l'historicité et le caractère moteur de la négativité, qui fait d'un développement historique un processus irréductible à la croissance d'un organisme. Résumé. 1. Crise prénoétique des arts antiques. 1. Phase du monisme philosophique de l'Antiquité. 2. Crise axiologique dualiste de la pensée religieuse chrétienne. 2. Phase du dualisme classique. 3. Crise axiologique des techniques en voie de développement, encyclopédisme. 3. Phase de la dialectique moderne. 3. Conditions sociales du contenu des phases. Les 3 DISTTES. Un organisme est rattaché au milieu par 3 fonctions irréductibles. La réception d'informations, ou fonction d'entrée. L'action, ou fonction de sortie. L'alimentation, ou fonction d'assimilation et mise en réserve d'énergie à l'état potentiel.
La survie d'un organisme, individuel ou social, peut être, selon les circonstances, conditionnée par l'une de ces trois fonctions, qui devient dominante et polarise l'ensemble de la situation. En chacun des trois types possibles de situations critiques, la fonction correspondant au manque, ou stress, gouverne les deux autres, les asservit en quelque mesure, leur fournit des schèmes directeurs. La situation de dominance de l'une des trois fonctions se trouve réalisée lorsque la relation d'un organisme au milieu se trouve saturée pour deux des fonctions alors qu'elle manifeste un manque, un danger, un pouvoir de décision pour la troisième. Toute la métastabilité de la relation entre l'organisme et le milieu se trouve, en ce cas particulier, ramenée aux conditions d'accomplissement de la fonction non saturée, en laquelle il y a disette. Ces crises en lesquelles la métastabilité se simplifie en cas particulier sont principes d'invention de structure. L'organisme entier est modulé par la fonction en état de disette. Or, dans les modes que l'homme a découvert de penser son milieu, la nature, ou de se penser lui-même, cherchant à fonder les sciences de l'homme, se manifestent trois dominances successives. Celle des fonctions d'information, dans l'Antiquité, puis celle des fonctions d'action, à l'époque classique, enfin celle des fonctions d'alimentation, à l'époque moderne. Les théories de la nature aussi bien que celles de l'homme sont, dans l'Antiquité, à base de schèmes perceptifs, à l'époque classique, à base de schèmes opératoires, et à l'époque moderne, à base de schèmes énergétiques. Comme source d'intelligibilité, la notion antique de forme joue le même rôle que la notion classique de causalité mécanique ou la notion moderne de besoin. Cependant, ces trois notions sont irréductibles, parce que la première exprime une façon de concevoir la fonction d'information, la seconde, une façon de concevoir la fonction d'action, et la troisième, une façon de représenter la fonction d'alimentation. A. La disette antique de savoir. Recherche de structures perceptives universelles. Ces trois émergences successives ne sont pas fortuites. L'Antiquité se caractérise par une disette de savoir pour deux raisons. La cité peut employer un nombre indéfini de mercenaires ou d'esclaves. Les fonctions d'action et d'alimentation sont donc saturables par sommation, sans invention de structures nouvelles ni conservation de formes. Comme de la matière peut être remplacée par de la matière et du bois par du bois tant que la forêt paraît inépuisable, le mercenaire peut être remplacé par un autre mercenaire et l'esclave par un autre esclave. La guerre, le travail artisanal, le travail agricole sont connus depuis longtemps. Ce ne sont pas ces modes d'agir ou d'acquérir que le miracle grec a découvert. Par contre, le savoir est la plus neuve et la plus noble des fonctions, parce qu'il n'est ni indéfini ni cumulatif. Ce savoir est désintéressé, œuvre de loisir, schol, cholet, et non de travail, poin, poinet, lié à la philosophie, mot sans doute pythagoricien, et à la recherche, historia, historia. Le savoir est la fonction d'une caste qui est gardienne de la Constitution, et qui ne travaille pas. En ce premier sens, la disette de savoir provient du fait que, au moment où les cités ont commencé à modifier leur constitution, la caste des gardiens de la Constitution ne pouvait plus s'appuyer sur la pure tradition ou sur la conservation des rites religieux pour fonder le système politique. Ce sont les changements de structure des institutions qui, rendant inadéquate le fondement mythique ou religieux, ont conduit à rechercher dans un savoir théorique et rationnel de nouveaux fondements du droit et du régime politique. Ainsi est-il possible de comprendre pourquoi Platon accorde, dans la cité idéale, une si grande importance à la classe des philosophes magistrats. Le fléchissement des structures religieuses comme fondement entraîne, dans la cité, une disette de savoir théorique et il faut édifier une représentation normative de l'homme en société. D'autre part, dans leur rapport avec le vaste monde, les cités antiques éprouvent une disette de savoir parce qu'elles sont de moins en moins autarciques. Un peuple de nomades ou d'agriculteurs vit sur lui-même, et il est naturellement conservateur parce qu'il a atteint un état d'équilibre avec le milieu,
auquel il s'est adapté et qu'il a adapté à lui. Il est comparable à un organisme qui peut vivre en se protégeant contre les atteintes venues de l'extérieur, mais se condamne par là même à des limites, enveloppe de chitine, coquille, carapace, hibernation. Au contraire, la cité antique est comparable à l'organisme qui, mobile, rapide, léger, sacrifie les systèmes trop paralysants de défense pour acquérir la supériorité de l'initiative, de la surprise, de la tactique. Comme l'oiseau qui s'élève et plane pour voir de haut un vaste terrain, puis agit d'un seul coup et surprend sa proie, le stratège ou le général en chef victorieux l'emporte sur les ennemis par le savoir. Ils peuvent n'être pas les plus forts, ils peuvent avoir moins de navires et moins d'hommes. Leur supériorité réside dans le fait qu'ils voient l'ensemble de la situation, qu'ils l'aperçoivent avant d'agir, et qu'ils maintiennent leurs moyens d'action dans une absolue disponibilité. La victoire de Salamine est un exemple de cette stratégie fondée sur le savoir et sur la rapidité de manœuvre qui rend l'action adéquate au savoir, sans retard créateur d'événements imprévisibles. La conquête des Gaules par César est un autre exemple. César connaissait avant le premier casus belli non seulement l'école et les guets, mais aussi les relations amicales ou hostiles des divers pagis. Pour conserver toujours la supériorité d'information, il savait se rendre de Rome en Provence à une vitesse moyenne de 150 km par jour. Les cités antiques sont comme des prédateurs dont la supériorité consiste en capacité de percevoir l'ensemble de la situation. C'est là pour elles une question de vie ou de mort, car elles ne peuvent pas subsister par elles-mêmes, et sont en compétition avec d'autres prédateurs, d'où la nécessité d'une expansion et d'une activité permanente. Athènes est organe plus qu'organisme. Elle est centre d'une vaste puissance maritime, elle est l'organe d'information et de décision. Réduite à ses propres limites, ramenée à l'intérieur de ses remparts, elle entre en décadence. Rome aussi est organe plus qu'organisme, tête plus que corps, et la décadence de Rome comme cité a commencé au jour où l'Empire est devenu si vaste que le parcours de l'information y souffrait d'énormes délais. C'est bien la disette d'information qui, dans la cité comme hors de la cité, était la condition critique du monde antique. B. La disette classique d'action. Recherche de normes autoconstituantes. Les découvertes techniques et scientifiques de la Renaissance ont saturé la fonction d'information mais ont, en peu de temps, amené une disette d'action, élément critique de la période classique. Le savoir n'avait pas disparu au Moyen Âge, mais il était devenu cryptique, il était enseigné et codifié dans des conditions et sous des formes qui le rendaient peu apte à circuler, malaisé à employer par des non-spécialistes. Le savoir était secret, transmis sous des modes symboliques propres à chaque corps de métier. Ce que la Renaissance a apporté, principalement avec la mécanique, c'est une formulation rationnelle, universellement participable et indéfiniment féconde. Un levier est un transformateur de mouvement, par couplage mutuel d'un couple moteur et d'un couple résistant, et il peut toujours être connu adéquatement par sa formule, en n'importe quelle machine. L'imprimerie, qui n'est pas seulement un pouvoir de diffusion du texte, reproduisant des paroles, mais aussi un mode de publication de schémas et de formes, donne à la nouvelle connaissance rationnelle un pouvoir d'expansion indéfini. C'est alors que le savoir, collectif, mathématisé et formalisé, dépasse le pouvoir, individuel, insuffisant en qualité métrologique, et généralement empirique. Chez Descartes, nous trouvons souvent le désir de rendre collective l'action, et particulièrement la recherche scientifique. Chez Leibniz aussi la nécessité de l'équipe de travail est affirmée. Descartes a inventé des machines pour tailler les verres d'optique, et sa correspondance montre quelles difficultés il éprouvait pour obtenir chez les artisans un travail métrologiquement correct et rationnellement conduit. À cette époque, il n'existe plus de divorce entre le savoir et l'action. Descartes a fait œuvre de technicien et de technologue autant que de mathématicien, de physicien, ou d'écrivain. Spinoza tirait ses moyens de vie de la taille des verres d'optique plus que des revenus de la maison de commerce paternelle.
Or, on a coutume de dire que l'époque classique est dominée par des modèles d'intelligibilité tirés des mathématiques. Cette idée n'est certes pas fausse, mais on pourrait dire la même chose des pythagoriciens et de Platon. Il serait plus juste de dire que la méthode mathématique fournit le modèle de l'action parfaite sous la forme de la construction. Une machine construite selon la mécanique rationnelle est construite à coup sûr. Son fonctionnement est un transfert de mouvement d'une pièce à une autre, sans jeu et sans perte, sans discontinuité ni imprévisibilité du résultat. Une machine opère un transfert de mouvement, sans perte comme le raisonnement mathématique, qui opère en sa longue chaîne de raison un transfert d'évidence. Les mathématiques et les sciences mathématisées, comme la mécanique, donnaient l'exemple, dans leur déduction constructive, d'un transfert sans perte d'information. Mais il restait à découvrir une méthode d'action qui fût elle aussi sans perte, sans jeu, sans intervalle entre les étapes. C'est à cette condition seulement qu'elle peut devenir, comme le savoir, collective, et efficace sans faute, comme le savoir est rigoureux lorsque ne manque aucune étape du raisonnement. La mécanique offre à la fois un savoir sans hiatus et un art de construire sans défaut. De là vient sans doute, chez Descartes, la volonté de considérer à la fois la nature et l'homme comme des réalités mécaniques. Un tel savoir, achevé, rendrait l'homme non seulement maître et possesseur de la nature, mais capable de se rendre presque immortel et de soigner toutes les maladies. La recherche d'une théorie saisissant la nature de l'homme comme soumis au principe de nécessité causale, et le principe qui fait de l'homme un organisme qui se construit et construit le monde, exprime, à l'époque classique, un état de la société où la classe bourgeoise devient très puissante. Or, cette classe n'est pas privée de savoir, et elle ne manque pas non plus de ressources, mais la structure de la société limite sa capacité d'agir. Découvrir une méthode rationnelle d'action, c'est permettre le plein emploi du savoir et des ressources de la classe bourgeoise. On peut dire qu'à l'époque classique la fonction d'information et la fonction d'alimentation de la classe bourgeoise se trouvent saturées, tandis qu'une situation de manque dans le régime de l'action donne à cette fonction un rôle de dominance. La conception classique de la nature et de l'homme est celle qui vise à trouver la méthode pour ériger un geste d'action en fondateur de structure, en premier maillon d'une chaîne qui transmettra sans perte le mouvement de ce premier geste. Le voyageur perdu dans la forêt sait bien que la forêt est limitée. Mais comme il ne voit pas la limite de la forêt, et comme aucun chemin tracé n'existe, il doit faire un pas, en une direction quelconque. Dès que le pas est fait, il crée par sa seule existence d'acte initial une direction privilégiée, celle de la chaîne des pas, chemin virtuel qui conduit, autant qu'un chemin tracé, à la limite de la forêt. L'acte de sortir de la forêt est déjà dans le premier pas, le pas est créateur de route, parce que la route est un enchaînement de pas, elle est structure d'action. L'acte a un sens auto-constitutif, auto-normatif, grâce à la méthode qui est l'enchaînement. L'action est une autoconstitution, elle dépose une structure, comme le monde est le résultat d'un processus d'autoconstitution, à l'origine duquel il nie avec figure et mouvement. La méthode de l'action, continuité et caractère cumulatif sans hiatus, n'est pas différente du processus par lequel la nature s'est développée. L'action trouve sa norme en étant homogène au processus naturel, fonctionnement de l'homme-machine, elle se rattache sans hiatus au processus naturel. Ainsi, ce qui manquait à la classe bourgeoise pour agir, des normes antérieures à l'action, n'est pas nécessaire car l'action a le pouvoir d'engendrer par sa méthode, qui est la continuité interne, ses propres normes, consistance d'un processus de construction. Le cogito est fécond parce qu'il est acte en même temps que savoir, tout comme les premières opérations des mathématiques. La dominance de la fonction d'action se traduit ici par une conception opératoire du savoir. En sa première démarche, le savoir est opération et non contemplation, c'est le doute, saisi par le cogito, qui est opération. Or,
le doute est opération pure, et non pas savoir ayant un contenu qui peut être contemplé. Le doute est l'équivalent fonctionnel du premier pas du voyageur perdu, non pas le doute méthodique, qui est comparable à l'ensemble des tentatives pour trouver un chemin tracé auquel on puisse se fier, mais le doute absolu du cogito, ou doute métaphysique, qui intervient lorsqu'on a constaté qu'aucun chemin prédéterminé n'existe. C'est la disette moderne de pouvoir. Recherche d'une énergie de transformation sociale. Si les conditions de genèse des théories antiques se rattachent à la condition d'une caste aristocratique dans une cité tendant à devenir la capitale prédatrice d'un empire asservi, si la formation des théories classiques se comprend dans la montée d'une classe bourgeoise au sein d'une Europe où se développent les échanges du commerce et du savoir, par contre les théories modernes ont pris naissance en même temps que les classes les plus pauvres se formaient en tant que classes. À notre avis, ce n'est pas le travail qui est un fait nouveau, car il existait dans l'Antiquité et à l'époque classique. C'est l'association étroite qui a été réalisée par le monde industriel du travail et de la condition de manque, association suivie de la prise de conscience du besoin en tant que besoin, et de la force énergétique du travail. Le prolétariat est l'association du besoin et de la capacité de travail. Il est prolétariat dans la mesure où il est modulé par le besoin, et c'est par lui que la société est modulée par le besoin, et qu'elle devient un système énergétique, dans la dialectique marxiste. Selon la thèse que nous développons ici, la conception moderne de l'homme est essentiellement sociologique, et la sociologie n'existerait pas sans les socialismes, qui cherchent à saisir la relation qui existe entre le besoin, collectif, et le pouvoir énergétique de l'homme au travail, également collectif. La condition caractéristique de l'époque moderne pour penser le rapport entre la nature et l'homme est la modulation par l'alimentation choisie comme déterminante, tandis que savoir et normes d'action sont à l'état saturé. Ce sont les moyens de production, les ressources, qui différencient les groupes humains et déterminent leur rapport, plus que le savoir ou les modes d'action. La corrélation entre science de la nature et science de l'homme à l'époque moderne s'établit surtout à travers les bases de la biologie et de la théorie de l'évolution. La compétition entre espèces, dans la théorie de Darwin par exemple, peut avoir pour base l'insuffisance des moyens de subsistance dans un milieu limité. La sélection naturelle peut exister entre groupes et non pas seulement entre individus. De même, les relations complexes entre prédateurs et proies, et tous les types de symbiose et de parasitisme, peuvent fournir des modèles d'intelligibilité aussi bien aux sciences de la nature qu'aux sciences de l'homme. Plus généralement, la nécessité, préalable à toute action, d'une source, pour l'organisme, d'énergie potentielle, et le retentissement dans le régime de l'action des fluctuations de cette source quand elle n'est pas saturante, permettent de définir des modèles de processus d'interaction qui font que le milieu et l'homme ne sont plus des entités abstraites posées en face l'une de l'autre. Entre la réception d'informations et la réaction s'installe la fonction d'alimentation, dont la complexité rend le schéma bipolaire, mécaniste, généralement inutilisable. Les phénomènes humains sont liés à la nature et analogues à des processus naturels au moins autant par les conditions d'alimentation énergétique que par la réception d'informations et par l'activité. L'organisme n'est pas seulement ce qui perçoit ou agit, mais aussi ce qui constitue des réserves d'énergie motrice, ce qui est capable de motivation. La perception et l'action, réunies en système, ne donnent que le modèle de la réaction, qui, si complexe soit-il, se ramène en définitive au schéma stimulus-réaction, comme depuis Descartes, et repris dans la théorie du conditionnement. Au contraire, dès que le terme énergétique est posé comme non saturé, donc variable, l'organisme apparaît comme un système métastable. Les théories de l'Antiquité, fondées sur le primat de la perception, font de l'organisme un système stable, celles de l'époque classique, fondées sur le primat de l'action, en font un système en état d'équilibre indifférent. Nous pouvons maintenant le concevoir comme un système en état d'équilibre métastable. Par là même, la relation de l'individu au groupe se trouve modifiée.
Dans les théories de l'Antiquité, elle est une participation structurale. L'individu est microcosme dans le groupe macrocosme. Dans les théories classiques, l'individu participe au groupe en le constituant. Comme un élément matériel appartient à un système plus grand que lui, sans être nécessairement semblable à l'ensemble. Mais le couplage entre organismes comme système métastable n'est ni une similitude ni une existence comme élément constituant. Elle est un couplage entre motivation, et non entre régime d'information ou processus d'action. Selon cette perspective de recherche, les sciences de l'homme devraient surtout chercher à rendre compte des changements d'état, des processus de genèse et de crise faisant apparaître les structures, dans l'individu comme dans les groupes. La méthode génétique ne serait pas seulement une méthode, mais la saisie d'une dimension de réalité essentielle au vivant. Les sciences de l'homme et les sciences de la nature auraient comme domaine commun celui des processus de passage, des changements. De cette manière, l'histoire, qui est la plus ancienne mais la moins formalisée des sciences de l'homme, pourrait prendre la voie d'une formalisation. Unique parmi les sciences de l'homme, elle ne sacrifie pas les phénomènes transitoires aux structures stables. Le fait historique est essentiellement un état transitoire remarquable, c'est-à-dire ayant un rôle constituant, et aussi réel que les états durables. La synthèse des sciences de l'homme n'est pas faite, mais l'importance prise au XIXe siècle par l'histoire, en même temps que les sociétés recevaient des transformations très profondes, avec les révolutions politiques et sociales, indique peut-être le sens d'une recherche nouvelle de type d'intelligibilité. Au même moment, nous voyons la physique, à chaque échelon de grandeur, microphysique aussi bien que cosmique, chercher à saisir les changements de structure, la relation qui lie l'énergie aux divers états possibles d'un système, et la formule de conversion de la matière en énergie, ou de l'énergie en matière. Avec la relativité, il n'y a plus de privilège d'intelligibilité accordé aux structures. Cette épistémologie non cartésienne et non platonicienne gouverne un nouveau type de corrélation possible des sciences de la nature et des sciences de l'homme. 4. Sciences humaines et notions d'organisme. Cité, cosmos, molécules, individus, société, classe. Pour les sciences de la nature aussi bien que pour les sciences de l'homme, les modèles d'intelligibilité ont été découverts d'abord dans les structures, puis dans l'action. Ils sont maintenant recherchés dans les échanges entre structures et opérations. A. Antiquité. Il serait vain sans doute de considérer comme close l'évolution de la notion d'organisme. Chaque époque a vu l'organisme à travers les plus récentes découvertes, parce que ces découvertes assuraient la supériorité d'une caste, d'une classe, ou d'un groupe humain. Pour la science et la philosophie de l'Antiquité, l'organisme est perçu comme un système récepteur d'informations, ou comme un système de mémoire, contenant déjà l'information et la redécouvrant au contact de l'expérience sensible. L'organisme est structure et contient ou reçoit des structures. Il correspond à la connaissance désintéressée, à la connaissance de loisirs, dégagée de l'action et des besognes d'alimentation, et en une certaine mesure désincarnée. L'époque classique fait de l'organisme un mécanisme, c'est-à-dire un système de transfert d'action sans perte, et non plus un système de réception, d'intégration, ou de conservation de l'information. Les sens deviennent moins importants que dans l'Antiquité, parce que la fonction d'information est saturée, assurée sans défaillance par les idées innées et les représentations de la géométrie analytique. On ne cherche plus, comme dans l'Antiquité, à découvrir le sens le plus fidèle pour l'ériger en norme du savoir, audition chez les pythagoriciens, vision chez Platon, toucher chez les atomistes et les épicuriens. Les témoignages de tous les sens peuvent être révoqués en doute, parce que l'information qui assure l'action, la rendant efficace et continue, est la connaissance déductive. Une action à structure de concaténation peut se développer sans visibilité. Elle a au point de départ un point d'appui unique, absolument solide, un certum qui est inconcusum, quelque chose de certain et d'inébranlable comme la chaîne dont le premier maillon est scellé dans le roc, et qui transfère, sans décrément, de maillon en maillon, la fixité de ce point d'appui,
et toute sa résistance. L'action la plus parfaite est œuvre d'automate, elle a un point d'appui unique et un moment de départ unique. On tend ainsi vers un univers monadique, en lequel le synchronisme des phases d'actualisation de la notion individuelle complète remplace totalement les mécanismes d'interaction ou de réception d'informations. L'époque classique aboutit à une substantialisation de l'organisme comme mécanisme automatique, c'est-à-dire une substantialisation de l'individu. Tout au contraire, l'Antiquité ne pouvait pas saisir la dimension moyenne de l'individu. Avec les théoriciens de la structure fixe et statique, pythagoriciens, platoniciens, stoïens, elle substantialise le groupe, plus stable, plus permanent, mieux structuré que l'individu. La science de l'homme est une sociologie implicite ou explicite, et l'individu est vu comme une réduction de la structure du groupe, cité en miniature ou cosmos en petit, citoyen ou microcosme. Le véritable organisme n'est pas l'individu, mais la cité, chez Platon, le monde, chez les stoïens. Les normes sont conformité de l'individu à l'organisme en lequel il s'intègre comme membre de la cité ou citoyen du monde. La vertu chez Platon est, dans l'homme, cette justesse des rapports entre nous, esprit, intellect, thumos, cœur, élan et épithymia, désir, qui est l'image de la justesse des rapports entre les classes de la cité, magistrats, guerriers, artisans paysans. La sagesse, chez les stoïens, est la synchronisation des pulsions individuelles par le rythme du monde, qui est le seul véritable organisme, le grand être vivant, dont l'âme parcourt et maintient toute chose, souffle ou feu de l'univers, la liberté est syntonie. À l'inverse, les atomistes et les épicuriens trouvent l'élément de base dans la molécule, éternelle et non modifiable, doué de spontanéité créatrice, le clinamen, dépositaire du pouvoir d'engendrer de la nature, pouvoir qui s'exerce par une infinité de jets de molécules dans le vide sans limite, dans la double infinité du temps et de l'espace, bien souvent en vain, n'aboutissant qu'à des monstres, mais parfois aussi en donnant des formes visibles qui, par la génération, propagent dans le temps leur espèce ut generatim secla propage Lucrèce, de rerum natura, I. 20. L'organisme à notre échelle, l'homme, est trop grand pour être stable, il n'est qu'un composé, seul l'élément est substance, et ce composé doit connaître ses limites, la précarité de son existence. Il n'était rien avant de naître, il ne sera rien après sa mort. La sagesse est une prise de conscience des limites d'existence et des limites de stabilité du composé vivant. Détaché, dans l'espace, des biens qui ne sont ni naturels ni nécessaires, détaché, dans le temps, de la crainte de la mort qui procède d'une prolongation imaginaire de la durée de la conscience de soi, l'homme trouve une conduite adéquate aux limites de stabilité et de durée de sa nature de composé. Le véritable ordre de grandeur de l'élément stable étant bien au-dessous de celui du composé vivant, les théories qui, dans l'Antiquité, prennent comme modèle d'intelligibilité des schèmes de devenir et de mouvement, depuis les physiologues ioniens jusqu'aux épicuriens, appliquent plus facilement ces schèmes à l'étude de fonctions partielles dans le vivant qu'à l'étude du vivant entier en tant qu'organisme. Aussi trouvons-nous, chez Lucrèce en particulier, des études de fonctions particulières, perception, sommeil, illusion, mémoire plutôt qu'une saisie complète de l'organisme comme organisme. La fonction de l'organisme est surtout celle d'un contenant qui maintient, en particulier, la pression de l'âme, et empêche les molécules qui la composent de se disperser. Ce contenant comporte un certain nombre de canaux par lesquels arrivent les signaux porteurs d'informations, les simulacres. Ainsi, les théories antiques ont saisi un ordre de grandeur qui se trouve au-dessus ou au-dessous de l'individu vivant, mais non au niveau même du vivant. Seule la synthèse aristotélicienne, qui réunit en unité des principes exprimant d'une part les structures statiques d'ensemble comme les nombres des pythagoriciens ou les eides, formes, idées platoniciennes et d'autre part les schèmes cinématiques ou d'altération qualitative comme chez les ioniens, les atomistes, puis les épicuriens s'engagent dans une étude de l'organisme comme individu.
L'individu est bien, ici, le synolon, sonolon, l'ensemble, le composé, comportant forme et matière. La forme, extérieure et supérieure au vivant chez les philosophes de la structure statique, peut devenir immanente à l'individu parce qu'elle est conçue comme virtuelle. L'échelon de grandeur auquel elle existe peut être, en quelque manière, microphysique sans rien enlever à son pouvoir d'informer, à son efficacité organisatrice. Pour la première fois, l'information est séparée de son support, et son excellence n'est plus liée à la majesté dimensionnelle du réel qui la recèle. La forme n'est plus harmonie des sphères, structure de la cité, nombre de la grande année, elle est dans la graine, dans le germe. Du gland sort le chêne qui parvient à l'état d'entéléchie, de pleine réalisation, sans recevoir d'autre information que celle qui était contenue dans la graine. L'information se détache de la forme. Elle est ce qui de la forme peut exister à l'état virtuel, et être véhiculée par un support physique extrêmement modeste en dimension et en énergie. Elle n'est plus objet lointain, supérieur et immobile, d'imitation, humaine ou démiurgique, mais principe de genèse, capacité organisatrice dans l'organisme en train de croître. De la forme platonicienne, Aristote a extrait l'information, et il l'a rendue immanente à l'organisme, en lui donnant la capacité de conduire un devenir, le schème de mouvement qui, des Ioniens aux Épicuriens, appartenait aux éléments, à la matière, est appliqué par Aristote à la forme, non qu'elle se meuve elle-même ou s'altère, mais en ce sens qu'elle est principe de mouvement et de genèse organisatrice. Ainsi devient possible une opération commune de la matière et de la forme dans l'organisme, la matière restant principe de tendance, d'aspiration, à l'intérieur du sonolon. Avec Aristote, ce sont les sciences de la nature qui deviennent le réservoir des modèles d'intelligibilité et de formalisation. Pour la première fois, la recherche théorique s'attache à un organisme réellement situé au niveau de l'individu vivant. Et s'il est vrai que Parménide a tranché comme d'un coup de hache le réel, séparant le devenir de l'éternité et l'illusion de la certitude et de la vérité, ce qui traduit l'opposition entre les philosophes amis des idées et les amis de la matière, qui étaient en même temps les amis du devenir et du sensible, Aristote a réuni ce que le coup de hache parménidien avait séparé, forme et matière. L'époque classique est partie d'Aristote, parce qu'elle a voulu édifier un savoir de l'organisme individuel, situé au même échelon de grandeur que celui qu'envisageait Aristote. B. Époque classique. L'époque classique a découvert, avec les schèmes mathématiques et particulièrement ceux de la géométrie analytique, une relation de la forme et de la matière beaucoup plus simple et plus étroite que celle que supposait Aristote. Pour Aristote, la forme pouvait exister à l'état virtuel, et c'est grâce à cet état virtuel initial qu'elle avait pouvoir de diriger une genèse organisatrice. À la virtualité de la forme répondait, dans la matière, la tendance, l'aspiration, comparable à un instinct, la matière tend vers la forme comme la femelle vers le mâle. Donc, le sonolon est un être qui devient parce qu'il contient de la virtualité réelle, un principe de tendance. Il n'est pas tout entier en système se ramenant à sa propre actualité. Au contraire, chez Descartes, il n'y a plus de virtualité. Un être est ce qu'il est comme figure et mouvement. Il se ramène à son état d'actualité, et c'est ce qui le rend connaissable comme mécanisme. L'information est configuration. Il n'y a ni virtualité ni tendance. La figure est étendue et l'étendue est figurale. Aussi, dans sa théorie de l'individu, l'époque classique se trouve arrêtée devant les processus de genèse. Une genèse n'est pas réductible à une construction, dans le vivant. Tout notre malheur, pour Descartes, vient de ce que nous avons été enfants avant que d'être hommes. Le doute méthodique, puis le cogito et la construction qui le suit, vise à reconstruire l'homme à l'état adulte, afin d'éliminer la trace des processus antérieurs de genèse non contrôlés, non méthodiques. Or, la construction n'est pas une genèse. Elle est un enchaînement d'actions, non le développement d'un organisme. Par là même, tous les processus de genèse, dont le devenir est la dimension fondamentale,
se trouve exclu de l'intelligibilité. C'est le cas de l'histoire, et Descartes ne pense pas que l'on puisse sans danger modifier l'équilibre des régimes politiques ou sociaux. Ils sont comme de grands corps, semblables à des bâtiments qui risquent de s'effondrer si on entreprend d'en réformer une partie. Les villes qui se sont construites peu à peu comportent un tel enchevêtrement de maisons qu'il est dangereux d'en transformer une. On peut déséquilibrer les autres. Autrement dit, le mécanisme aboutit en un certain sens à un fixisme, car il ne donne pas de voie d'intelligibilité des processus de genèse, et ne permet guère d'intervenir en eux, l'action devant procéder en régime de pleine intelligibilité. C. Époque moderne. L'époque moderne réintroduit le devenir, et la dimension temporelle n'exclut pas l'intervention humaine. Dans la philosophie positive d'Auguste Comte, tout comme dans la philosophie marxiste, le devenir antérieur au moment de la prise de conscience ne se trouve pas exclu, nié, mais au contraire intégré dans le système d'intelligibilité. Il existe des étapes, des états, des crises, des époques, et celle des sciences humaines s'organise avec celles qui l'ont précédée selon un schème de progrès linéaire ou dialectique. Les sciences humaines ont une portée technique au sens majeur du terme. Elles sont réversibles en action, elles se réinsèrent dans l'histoire et interviennent dans le devenir humain, et ceci dans la mesure où elles sont des sciences des processus de passage. C'est pour cette raison sans doute que la sociologie et l'histoire constituent l'apport le plus capital de l'époque moderne dans les sciences de l'homme, alors que la psychologie était déjà développée à l'époque classique. Peu de problèmes de psychologie, actuellement, ont été ignorés des théoriciens de l'époque classique. Au contraire, les modèles d'intelligibilité de la sociologie ou de l'histoire se sont développés au XIXe et au XXe siècle, et ils n'emploient pas les principes mécanistes. Parallèlement, dans les sciences physiques, la théorie de l'action par contact et de la transmission du mouvement a été doublée par la théorie des champs et des différents niveaux énergétiques des systèmes, annoncée par Newton, puis généralisée au XIXe siècle. V. Rôle des crises. Mode prénoétique en art, religion et politique. Considérer le développement du savoir comme un résultat de l'enchaînement des phases seules, ce serait négliger le pouvoir de transformation des conditions d'équilibre qui ne résident pas dans le savoir seul. Les systèmes de pensée que sont les phases tendent à persévérer dans leur être, ils se perpétuent et s'enrichissent en se différenciant, parfois aussi en devenant hypertéliques, mais ne peuvent trouver en eux-mêmes le pouvoir d'opérer une mutation. L'avènement d'une structure nouvelle demande un changement d'équilibre, l'accumulation du besoin d'une systématisation plus vaste sous la forme d'une exigence non noétique. C'est cette potentialisation non noétique qui est le moteur du changement de phase, les conditions sociales et collectives se traduisant seulement en contenu de système. A. Mode esthétique. Le mode prénoétique esthétique peut être considéré comme origine absolue de la première phase, car il traduit le premier acte de systématisation du monde et de l'homme comme être perçu. Le mode analogique de saisie des rapports entre les êtres est esthétique, et ce sont les arts qui ont fourni l'expérience vécue de la première intelligibilité exprimée dans le miracle grec. L'art du peintre est le paradigme de la démiurgie platonicienne. Celui du luthier-musicien est le modèle de l'intelligibilité par relation harmonique des pythagoriciens. La philosophie de la perception contemplative visuelle a été rendue possible par l'exercice préalable de l'art du peintre, du sculpteur, du graveur d'archétypes pour la frappe des monnaies, et par les arts moins simples mais très prestigieux et populaires de la thaumaturgie, projection d'ombres mouvantes. Ces arts ont fourni des modes pratiques et des normes de traitement de l'information. Ils ont donné la première connaissance approchée de la transmission et de la dégradation de l'information dans les différents degrés de l'éloignement de la copie par rapport au modèle, des exemplaires par rapport à l'archétype, des ombres portées par rapport aux formes servant à les projeter, et des images dans les miroirs par rapport aux objets réels. La découverte des lois de l'harmonie qui se reflètent dans la doctrine pythagoricienne n'est pas seulement une découverte mathématique,
et en quelque manière la première formulation d'une loi de l'acoustique relative aux cordes vibrantes. Elle est l'expérience pré-noétique de la correspondance entre deux structures, celle de l'instrument de musique construit selon les nombres et celle de l'accord en tant que perçu. En termes platoniciens, l'instrument et l'accord perçu sont des symbola, symbola, des réalités ayant des structures correspondantes comme les deux moitiés d'une pierre fendue que l'on éloigne puis rapproche en reconstituant l'unité première. Ces expériences de correspondance, ces recherches de critères et de techméria, preuves, sont autant de techniques d'estimation de la perte d'information, donc de moyens pré-noétiques d'assurer la connaissance perceptive. Certes, les arts sont jugés plus tard insuffisants, et les poètes se trouvent conduits aux portes de la cité idéale. Mais c'est parce que l'art est jugé être un moyen trop peu fidèle de savoir. La philosophie remplace l'art parce qu'elle est meilleure dans la même voie. L'indéterminé des physiologues ioniens est le plasma primitif, glaise essentielle et parfaitement plastique qui n'a besoin d'aucun artiste pour prendre forme. La physis est modelage spontané des êtres à travers les changements de phase. Chez les physiologues qui furent Yumchanois et Stechna, ingénieux dans les techniques, l'ingénieur se joint à l'artiste modeleur, l'utilisateur du mortier au pétrisseur de glaise. En Crète enfin, le sculpteur par excellence, Dédale, était en même temps architecte, créateur de labyrinthes, et inventeur de machines volantes, fabricateur d'automates. L'art est en quelque manière modelage, opération qui consiste à donner une forme fonctionnelle. Les ailes données à Icare étaient assemblées avec de la cire, et c'est un changement de phase de la cire qui a causé la chute du fils de l'artiste. L'expérience du polissage, de l'abrasion des matières dures n'est sans doute pas étrangère non plus à la naissance des premières intuitions atomistiques. L'art est une opération en laquelle la norme est perceptive. C'est la forme obtenue qui est œuvre. On pourrait dire, en ce sens, que l'art est une activité pré-noétique qui appelle une philosophie de la perception, comme fut la philosophie antique, dont les deux grandes voies de recherche séparent les scènes à distance, vision et audition, et les scènes par contact, s'exerçant dans l'opération ou la manipulation. L'art fut le terrain de la philosophie antique, terrain universel et public, car la statue, le palais, la pièce de monnaie sont vues et connues de tous, alors que la philosophie peut rester un effort initiatique, réservé à une élite d'initiés. Le mode religieux. Des potentiels pré-noétiques irréductibles à la philosophie antique se sont développés puis manifestés dans la religion chrétienne, et dans quelques autres cultes comme celui de Mithra, en se répandant assez largement pour constituer un terrain aussi universel que l'art qui fut le terrain de la philosophie antique. Et, plus que la philosophie antique, c'est l'art païen qui fut refusé, combattu, détruit par le jeune christianisme, car c'est bien lui qui était porteur des forces du paganisme. Ces nouveaux potentiels pré-noétiques tendent à enlever au monde perçu son pouvoir normatif, son existence comme réalité complète. Ce monde perçu n'est pas le vrai monde, le royaume n'est pas de ce monde, et la vie n'est qu'existence, avant une autre vie qui sera la vraie vie. La cité, même dilatée jusqu'aux limites de la terre habitée, n'est pas la vraie cité, car la vraie cité est la cité de Dieu. L'universalité stoïcienne est l'universalité de ce monde considéré comme cité de l'homme, les animaux et les plantes remplaçant les barbares qui étaient hors des limites de la cité de Platon. Mais cette universalité, pour le christianisme et pour toutes les religions sotériologiques, n'est pas la véritable universalité, car elle ne porte que sur le créé. L'homme a une destinée qui ne peut se définir dans l'ordre de la nature, et la religion est l'ensemble d'actes et de pensées permettant à l'homme de se séparer de l'ordre de la nature. Les racines du dualisme sont dans la religion, séparant corps et esprit. L'ordre humain se détache de l'ordre de la nature créé pour se rapprocher de celui de la création, qui est acte, et ne peut être saisi par la perception ni figuré par l'artiste. Le sacrement et le sacrifice impliquent changement d'ordre, mettant baisser sa halogénos.
Ce qui est perceptivement insaisissable peut être parfaitement réel, comme le comprend saint Augustin dans sa méditation sur le temps, qu'on ne saisit qu'à mesure qu'il passe et s'anéantit. Le changement, le processus de passage, et en quelque manière, cette transmutation d'être qui est la conversion ne saurait se représenter perceptivement ou au moyen des schèmes de la philosophie antique. Cette nouvelle réalité éprouvée, qui est celle de l'acte, requiert des modèles d'intelligibilité que la philosophie ancienne ne donne pas. Le dualisme n'est intelligible que par l'acte de « transir », selon l'expression qu'emploie saint Augustin, c'est-à-dire par l'acte qui opère un changement de domaine et d'ordre. La religion a donné l'expérience de l'acte séparé de la perception, de l'acte qui n'est une réponse à une stimulation, mais qui possède un pouvoir d'initiative absolue, de spontanéité sans amorce sensible préalable. L'acte de conversion est acte libre, il vient du sujet sans incitation des sens. Les sens doivent plutôt être combattus qu'admis, car ils sont artisans de « nuga et nugarum », futilité. Le corps lui-même tout entier doit être en quelque manière abandonné pour que l'acte de conversion puisse s'accomplir. Succusibam carnim vestem, je secouais mon vêtement de chair, dit saint Augustin. Le corps est comme un vêtement, il entoure le sujet mais ne fait pas partie du sujet. Le cogito cartésien se comprend mieux à partir de la conversion de saint Augustin que comme un cas de syllogisme. Le détachement de toute créance accordée aux sens et aux opinions anciennement reçues prépare à une conversion, chez Descartes comme chez saint Augustin. Mais Descartes n'a pris de l'acte de conversion que la phase préparatoire, et la découverte de la « science admirable » a remplacé pour lui le Deus interior intimo meo, Deus superior sommo meo, de saint Augustin, Dieu intérieur à mon intimité et supérieur à ce qu'il y a en moi de plus haut. Il reste que la religion chrétienne, essentiellement éthique, donnait bien des normes d'action antérieurement à tout savoir systématisé d'origine perceptive, et faisait de l'agir la base essentielle de la vie. L'agir conduit au savoir qui sera révélé plus tard, après cette existence. L'acte, antérieur au savoir, indépendant du monde perçu, fait advenir un autre monde, dont l'intelligence sera donnée plus tard. Le savoir théorique préalable n'est pas nécessaire à l'action. La générosité cartésienne se comprend mieux aussi en ce sens comme pouvoir d'initiative. Le voyageur perdu dans la forêt est en situation de nescience, et par le geste de son action il arrive à sortir de la forêt. La religion a été pour des multitudes d'hommes l'acte premier qui a permis de sortir de la forêt de l'existence quotidienne, à partir d'une situation première de nescience, au milieu d'une infinité d'enseignements théoriques contradictoires, dans un monde politique et social troublé, aux limites incertaines. La religion présente les caractères d'une éthique auto-constituante, qui se confirme dans la mesure où elle est pratiquée et suivie à partir d'un acte initial de passage, premier pas et conversion. La sotériologie chrétienne n'est pas celle des itinéraires de l'au-delà, tels que Franz Cumont les décrit dans Lux Perpetua, mais celle de l'acte présent dans lequel déjà s'opère le passage, dans l'existence même. Ce n'est plus tant le meletema tout anatou, préparation à la mort, qui est recherché et recommandé, car l'itinéraire n'est pas après la mort. L'itinéraire est une démarche présente. Le christianisme comme religion ne se laisse réduire ni à une théologie de docteur, ni à une eschatologie, ni à un ensemble de rites. Il donne une éthique dont l'intelligibilité est au niveau des normes des actes, qui ont valeur dans leur actualité même. Le christianisme est une éthique autant qu'une religion et il a conservé ce pouvoir éthique à travers le temps, jusqu'au XVIIe siècle, à travers la Réforme et le jansénisme. L'œuvre de Pascal manifeste particulièrement le pouvoir éthique du christianisme, incomplètement satisfait par la philosophie cartésienne, et revenant à une préoccupation sotériologique ancienne, après de longs siècles de religion institutionnalisée. En ce sens encore, et à travers la Réforme, le christianisme comme éthique apporte au kantisme un de ses principes, celui de l'indépendance de l'axiologie par rapport à l'ontologie,
indépendance épistémologique. Certes, l'impératif catégorique est rationnellement justifié, mais il est d'abord découvert, posé, et non pas déduit de l'ordre théorique. Le dualisme se manifeste dans la critique kantienne par l'indépendance de l'ordre pratique par rapport à l'ordre théorique. On peut considérer le christianisme comme un mode d'être pré-noétique qui a, dans l'ordre noétique, créé le besoin d'une philosophie de l'acte et de la critique des normes, radicalement différente de la philosophie du savoir perceptif des anciens. C'est le mode social, politique, ethnique. Enfin, la troisième crise est celle du développement des techniques, génératrice d'un nouveau mode pré-noétique, celui des pouvoirs, des disponibilités opératoires de transformation du monde et des conditions de vie de l'homme, revenant en boucle fermée sur l'homme opérateur et inventeur, soit positivement par le progrès, soit négativement par l'aliénation. Les philosophies du progrès continu, nées au XVIIIe siècle, prennent appui sur l'expérience de l'amélioration des techniques, selon un schème simple de réaction positive. Les encyclopédistes et les physiocrates prennent connaissance de l'amélioration de l'outil et de la méthode, directement traduite par une amélioration du rendement du travail. Les Lumières ont ainsi un effet positif direct, sans réaction négative. Elles conduisent à un progrès, c'est-à-dire à une marche en avant, sans révolution, autrement dit sans crise de changement de structure. Le tableau des progrès de l'esprit est parallèle à celui du développement des techniques, par suite d'un jeu d'interactions positives entre le développement continu du savoir et le développement continu des techniques. Mais après l'épreuve de la Révolution française apparaissent les théories des états ou étapes, progressives comme chez Auguste Comte ou dialectiques comme chez Marx, avec les conséquences sociales de la concentration industrielle, dues principalement aux conditions énergétiques du travail industriel utilisant les moteurs thermiques à combustion externe, première révolution industrielle, et la concentration corrélative des moyens sociaux sous forme de capitaux et de travailleurs, apparaît la réaction négative, pensée comme un exemple de processus d'aliénation. Le monde humain en voie de devenir prend la forme que lui imposent les sources d'énergie, nécessité première du travail de production ou